Bel Ami, a novel written by Guy de Maupassant and read for you in both French and English. Please remember to check our extensive playlist section to find great listening material for all the languages you are studying. Now please enjoy the audiobook. When the cashier had given him the change out of his 5-franc piece, Georges Duroy left the restaurant. As he had a good carriage, both naturally and from his military training, he drew himself up, twirled his mustache, and threw upon the lingering customers a rapid and sweeping glance, one of those glances which take in everything within their range like a casting net. Quand le caissier lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 5 francs, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il avait une belle prestance, naturellement et par son éducation militaire, il se redressa, frisa sa moustache et jeta sur les clients attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards qui embrassent tout dans leur portée comme un filet qu'on lance. The women looked up at him in turn, 3 little work girls, a middle-aged music mistress, disheveled, untidy, and wearing a bonnet always dusty and a dress always awry, and 2 shopkeepers' wives dining with their husbands, all regular customers at this slap-bang establishment. Les femmes levèrent les yeux vers lui tour à tour, 3 petites ouvrières, une maîtresse de musique d'âge mûr, échevelée, mal tenue, et portant un bonnet toujours poussiéreux et une robe toujours de travers, et 2 épouses de boutiquiers qui dînaient avec leurs maris, tous clients habituels de cet établissement à prix fixe. When he was on the pavement outside, he stood still for a moment, asking himself what he should do. It was the 28th of June, and he had just 3 francs 40 centimes in his pocket to carry him to the end of the month. Quand il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste 3 francs 40 centimes pour finir le mois. This meant the option of 2 dinners, without lunch, or 2 lunches, without dinner. He reflected that as the earlier repasts cost 20 sous apiece, and the latter 30, he would, if he were content with the lunches, be 1 franc 20 centimes to the good, which would further represent 2 snacks of bread and sausage, and 2 box of beer on the boulevards. Cela représentait 2 dîners sans déjeuner, ou 2 déjeuners sans dîner. Il réfléchit que les repas du matin coûtant 20 sous, et ceux du soir 30 sous, il économiserait 1 franc 20 en se contentant des déjeuners, ce qui lui ferait encore 2 collations au pain et au saucisson et 2 box sur les boulevards. This latter item was his greatest extravagance, and his chief pleasure of a night, and he began to descend the rue Notre-Dame de Lorette. Cette dépense-là était son plus grand luxe et son plus grand plaisir des nuits, et il se mit à descendre la rue Notre-Dame de Lorette. He walked as in the days when he had worn a hussar uniform, his chest thrown out and his legs slightly apart, as if he had just left the saddle, pushing his way through the crowded street, and shouldering folk to avoid having to step aside. Il marchait comme au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu écartées comme s'il venait de descendre de cheval, se frayant brutalement un passage dans la foule et bousculant les gens pour ne point se déranger de sa route. He wore his somewhat shabby hat on one side, and brought his heels smartly down on the pavement. He seemed ever ready to defy somebody or something, the passers-by, the houses, the whole city, retaining all the swagger of a dashing cavalryman in civil life. Il portait son chapeau légèrement sur l'oreille et battait le pavé de son talon. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un ou quelque chose, les passants, les maisons, la ville entière, par chic de beaux soldats tombés dans le civil. Although wearing a 60-franc suit, he was not devoid of a certain somewhat. Loud elegance, tall, well-built, fair, with a curly mustache twisted up at the ends, bright blue eyes with small pupils, and reddish-brown hair curling naturally and parted in the middle. He bore a strong resemblance to the daredevil of popular romances. Quoique vêtu d'un complet de 60 francs, il gardait une certaine élégance tapageuse, un peu commune, réelle cependant. Grand, bien fait, blond, d'un blond châtain vaguement roussi, avec une moustache retroussée, qui semblait mousser sur sa lèvre, des yeux bleus, clairs, troués d'une pupille toute petite, des cheveux frisés naturellement, séparés par une raie au milieu du crâne, il ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires. It was one of those summer evenings, on which air seems to be lacking in Paris. The city, hot as an oven, seemed to swelter in the stifling night. The sewers breathed out their poisonous breath through their granite mouths, and the underground kitchens gave forth to the street through their windows the stench of dishwater and stale sauces.
C'était une de ces soirées d'été où l'air manque dans Paris. La ville, chaude comme une étuve, paraissait suer dans la nuit étouffante. Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit leurs haleines empestées, et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leurs fenêtres basses, les miasmes infâmes de leur eau de vaisselle et de leur vieille sauce. The doorkeepers in their shirt sleeves sat astride straw-bottomed chairs within the carriage entrances to the houses, smoking their pipes, and the pedestrians walked with flagging steps, head bare, and hat in hand. Les concierges, en manches de chemise, à cheval sur des chaises de paille, fumaient la pipe sous des portes cochères, et les passants allaient d'un pas accablé, le front nu, le chapeau à la main. When Georges Duroy reached the boulevards, he paused again, undecided as to what he should do. He now thought of going on to the Champs-Élysées and the Avenue du Bois de Boulogne to seek a little fresh air under the trees. But another wish also assailed him, a desire for a love affair. Quand Georges Duroy parvint au boulevard, il s'arrêta encore, indécis sur ce qu'il allait faire. Il avait envie maintenant d'aller aux Champs-Élysées et avenue du Bois de Boulogne chercher un peu d'air frais sous les arbres, mais un autre désir aussi le travaillait, un besoin d'amour. What shape would it take? He did not know, but he had been awaiting it for 3 months, night and day. Occasionally, thanks to his good looks and gallant bearing, he gleaned a few crumbs of love here and there, but he was always hoping for something further and better. Comment se présenterait-elle? Il n'en savait rien, mais il l'attendait depuis 3 mois, tous les jours, toutes les nuits. Quelquefois cependant, grâce à sa mine et à sa tournure, il ramassait quelques miettes d'amour par-ci, par-là, mais il espérait toujours plus et mieux. With empty pockets and hot blood, he kindled at the contact of the prowlers who murmur at street corners, "Will you come home with me, dear?" But he dared not follow them, not being able to pay them. And besides, he was awaiting something else, less venally vulgar kisses. La poche vide et le sang bouillant, il s'allumait au contact des rôdeuses qui murmurent à l'angle des rues, « Viens-tu chez moi, joli garçon ?» Mais il n'osait les suivre, ne les pouvant payer, et il attendait aussi autre chose, d'autres baisers, moins vulgaires. He liked, however, the localities in which women of the town swarm, their balls, their cafes, and their streets. He liked to rub shoulders with them, speak to them, chaff them, inhale their strong perfumes, feel himself near them. They were women, at any rate, women made for love. He did not despise them with the innate contempt of a well-born man. Il aimait cependant les lieux où grouillent les filles publiques, leurs bals, leurs cafés, leurs rues. Il aimait les coudoyer, leur parler, les tutoyer, flairer leurs parfums violents, se sentir près d'elles. C'étaient des femmes enfin, des femmes d'amour. Il ne les méprisait point du mépris inné de l'homme de famille. He turned towards a Madeleine, following the flux of the crowd which flowed along overcome by the heat. The chief cafes, filled with customers, were overflowing onto the pavement, and displayed their drinking public under the dazzling glare of their lit-up facias. Il tourna vers la Madeleine et suivit le flot de foule qui coulait accablé par la chaleur. Les grands cafés, pleins de monde, débordaient sur le trottoir, étalant leur public de buveurs sous la lumière éclatante et crue de leurs devantures illuminées. In front of them, on little tables, square or round, were glasses holding fluids of every shade, red, yellow, green, brown, and inside the decanters glittered the large transparent cylinders of ice, serving to cool the bright, clear water. Devant eux, sur les petites tables carrées ou rondes, les verres contenaient des liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les nuances. Et dans l'intérieur des carafes, on voyait briller les gros cylindres transparents de glace qui refroidissaient la belle eau claire. Duroy had slackened his pace, a longing to drink parched his throat. A hot thirst, a summer evening's thirst assailed him, and he fancied the delightful sensation of cool drinks flowing across his palate. Duroy avait ralenti sa marche et l'envie de boire lui séchait la gorge. Une soif chaude, une soif de soir d'été le tenait, et il pensait à la sensation délicieuse des boissons froides coulant dans la bouche. But if he only drank 2 boxes of beer in the evening, farewell to the slender supper of the morrow, and he was only too well acquainted with the hours of short commons at the end of the month. Mais s'il buvait seulement 2 bocs dans la soirée, adieu le maigre souper du lendemain, et il les connaissait trop, ces affreuses heures de disette de la fin du mois. He said to himself, I must hold out till 10 o'clock, and then I'll have my bock at the American Café. Confound it, how thirsty I am though.
and he scanned the men seated at the tables drinking, all the people who could quench their thirst as much as they pleased. Il se dit, il faut que je tienne jusqu'à 10 heures, et j'irai prendre mon boc à l'américain. Nom d'un chien, que j'ai soif. Et il regardait tous ces hommes attablés et buvant, tous ces gens qui pouvaient se désaltérer tant qu'il leur plaisait. He went on, passing in front of the cafes with a sprightly swaggering air, and guessing at a glance from their dress, and bearing how much money each customer ought to have about him. Wrath against these men quietly sitting there rose up within him. Il allait, passant devant les cafés d'un air crâne et gaillard, et il jugeait d'un coup d'œil, à la mine, à l'habit, ce que chaque consommateur devait porter d'argent sur lui. Et une colère l'envahissait contre tous ces gens tranquillement assis. If their pockets were rummaged, gold, silver, and coppers would be found in them. On an average, each one must have at least 2 louis. There were certainly 100 to a café. 100 times 2 louis is 4,000 francs. En fouillant leurs poches, on y trouverait de l'or, de l'argent et de la monnaie. En moyenne, chacun devait avoir au moins 2 louis sur soi. Ils étaient bien une centaine au café. 100 fois 2 louis font 4,000 francs. He murmured the swine, as he walked gracefully past them. If he could have had hold of one of them at a nice dark corner, he would have twisted his neck without scruple, as he used to do the country folks' fowls on field days. Il murmurait, les cochons, en marchant avec grâce devant eux. S'il avait pu en tenir un au coin d'une rue, dans l'ombre, il lui aurait tordu le cou sans scrupule, comme il faisait aux volailles des paysans, aux jours de grandes manœuvres. And he recalled his 2 years in Africa, and the way in which he used to pillage the Arabs when stationed at little outposts in the south. A bright and cruel smile flitted across his lips at the recollection of an escapade which had cost the lives of 3 men of the Aldelaine tribe, and had furnished him and his comrades with a score of fowls, a couple of sheep, some gold, and food for laughter for 6 months. Et il se rappelait ces 2 années d'Afrique, la façon dont il rançonnait les Arabes dans les petits postes du Sud. Et un sourire cruel passa sur ses lèvres au souvenir d'une escapade qui avait coûté la vie à 3 hommes de la tribu des Ouled Alan et qui leur avait valu, à ses camarades et à lui, 20 poules, 2 moutons et de l'or, et de quoi rire pendant 6 mois. The culprits had never been found, and what is more, they had hardly been looked for, the Arab being looked upon as somewhat in the light of the natural prey of the soldier. In Paris it was another thing. On n'avait jamais découvert les coupables, on ne les avait guère cherchés d'ailleurs, l'arabe étant un peu considéré comme la proie naturelle du soldat. À Paris, c'était autre chose. One could not plunder prettily, sword by side and revolver in hand, far from civil authority. He felt in his heart all the instincts of a sub-officer let loose in a conquered country. He certainly regretted his 2 years in the desert. On ne pouvait pas marauder gentiment, le sabre au côté et le revolver au poing, loin de la justice civile, en liberté. Il sentait au cœur tous les instincts du sous-off lâché en pays conquis. Certes, il regrettait ces 2 années de désert. What a pity he had not stopped there. But, then, he had hoped something better in returning home. And now, yes, it was very nice now, was it not? He clicked his tongue, as if to verify the parched state of his palate. Quel dommage de ne pas y être resté. Mais voilà, il avait espéré mieux en revenant. Et maintenant? Ah! Oui, c'était du propre, maintenant. Il faisait claquer sa langue comme pour constater la sécheresse de son palais. The crowd swept past him slowly, and he kept thinking. Set of hogs, all these idiots have money in their waistcoat pockets. He pushed against people and softly whistled a lively tune. Gentlemen whom he thus elbowed turned grumbling, and women murmured, "What a brute!" La foule coulait autour de lui, exténuée et lente, et il pensait toujours, tasse de brute. Tous ces imbéciles-là ont des sous dans le gilet. Il bousculait les gens de l'épaule et sifflotait des airs joyeux. Des messieurs heurtés se retournaient en grognant, des femmes prononçaient, "En voilà un animal." He passed the vaudeville theater and stopped before the American Café, asking himself whether he should not take his bock. So greatly did thirst torture him. Before making up his mind, he glanced at the illuminated clock. It was 9:15. Il passa devant le théâtre du vaudeville et s'arrêta devant le café américain, se demandant s'il n'allait pas prendre son bock, tant la soif le torturait. Avant de se décider,
Il regarda l'heure aux horloges lumineuses. Il était 9h15. He knew himself that as soon as the glass full of beer was before him, he would gulp it down. What would he do then up to 11 o'clock? He passed on. I will go as far as the Madeleine, he said, and walk back slowly. Il se connaissait. Dès que le verre serait devant lui, il l'avalerait. Que ferait-il ensuite jusqu'à 11h? Il passa. J'irai jusqu'à la Madeleine, se dit-il, et je reviendrai tout doucement. As he reached the corner of the Place de l'Opéra, he passed a stout young fellow, whose face he vaguely recollected having seen somewhere. He began to follow him, turning over his recollections, and repeating to himself, half aloud, "Where the deuce did I know that joker?" Comme il arrivait à l'angle de l'Opéra, il croisa un gros jeune homme, dont la figure lui rappelait vaguement quelqu'un. Il se mit à le suivre en cherchant dans ses souvenirs et répétant à mi-voix, "Où diable ai-je connu ce particulier-là?" He searched without being able to recollect, and then all at once, by a strange phenomenon of memory, the same man appeared to him thinner, younger, and clad in a hussar uniform. He exclaimed aloud, "What Forestier?" And stepping out he tapped the other on the shoulder. Il cherchait son pouvoir se rappeler. Puis tout d'un coup, par un singulier phénomène de mémoire, le même homme lui apparut moins gros, plus jeune, vêtu d'un dolman de hussard. Il s'écria tout haut, "Tiens, Forestier," et allongeant le pas, il alla frapper sur l'épaule du marcheur. The promenader turned round and looked at him, and then said, "What is it, sir?" Duroy broke into a laugh. "Don't you know me?" said he. "No. Georges Duroy, of the 6 Hussars." L'autre se retourna, le regarda, puis dit, "Que me voulez-vous, monsieur?" Duroy se mit à rire. "Tu ne me reconnais pas?" "Non. Georges Duroy du 6e Hussard." Forestier held out his hands, exclaiming, "What, old fellow? How are you?" "Very well, and you?" "Oh, not very brilliant. Just fancy, I have a chest in brown paper now. I cough 6 months out of 12. Through a cold I caught at Begival the year of my return to Paris, 4 years ago." Forestier tendit les deux mains. "Ah, mon vieux, comment vas-tu? Très bien. Et toi?" "Moi, pas trop. Figure-toi que j'ai une poitrine de papier mâché maintenant. Je tousse 6 mois sur 12, à la suite d'une bronchite que j'ai attrapée à Bougival l'année de mon retour à Paris, il y a 4 ans maintenant." And Forestier, taking his old comrade's arm, spoke to him of his illness, related the consultations, opinions, and advice of the doctors, and the difficulty of following this advice in his position. He was told to spend the winter in the South, but how could he? He was married and a journalist in a good position. Et Forestier, prenant le bras de son ancien camarade, lui parla de sa maladie, lui raconta les consultations, les opinions et les conseils des médecins, la difficulté de suivre leurs avis dans sa position. On lui ordonnait de passer l'hiver dans le Midi, mais le pouvait-il? Il était marié et journaliste dans une belle situation. "I am political editor of the Vie Française. I write the proceedings in the Senate for the Salad, and from time to time literary criticisms for the Planète. That is so. I have made my way. Je fais la politique aux Vie Française. Je fais le Sénat au Salut, et de temps en temps des chroniques littéraires pour la Planète. Voilà, j'ai fait mon chemin." Duroy looked at him with surprise. He was greatly changed, matured. He had now the manner, bearing, and dress of a man in a good position and sure of himself, and the stomach of a man who dines well. Duroy le regardait avec stupeur. Il était changé, grandi, embelli. Il avait maintenant une allure, une tenue, un costume d'homme posé, sûr de lui, et un ventre d'homme qui dîne bien. Formerly he had been thin, slight, supple, heedless, brawling, noisy, and always ready for a spree. In 3 years Paris had turned him into someone quite different, stout and serious, and with some white hairs about his temples, though he was not more than 27. Autrefois il était maigre, souple et frétillant, insouciant, casseur d'assiettes et tapageur. En 3 ans, Paris en avait fait quelqu'un de tout autre, de gros et de sérieux, avec quelques cheveux blancs sur les tempes, bien qu'il n'eût pas plus de 27 ans. Forestier asked, "Where are you going?" Duroy answered, "Nowhere. I am just taking a stroll before turning in." "Well, will you come with me to the Vie Française, where I have some proofs to correct, and then we will take a bock together?" Forestier demanda, "Où vas-tu?"
Duroy répondit, nulle part, je me promène. Eh bien, veux-tu venir avec moi à la vie française où j'ai des épreuves à corriger, puis nous irons prendre un boc quelque part. All right. They began to walk on, arm in arm, with that easy familiarity existing between schoolfellows and men in the same regiment. Parfaitement. Et ils se mirent en route, bras dessous, avec cette familiarité facile qui subsiste entre compagnons d'école et camarades de régiment. What are you doing in Paris? Asked Forestier. Duroy shrugged his shoulders. Simply starving. As soon as I finished my term of service, I came here to make a fortune, or rather for the sake of living in Paris. And for 6 months, I have been a clerk in the offices of the Northern Railway at 1,500 francs a year, nothing more. Que fais-tu à Paris? Demanda Forestier. Duroy haussa les épaules. Je crève de faim, tout simplement. Une fois mon temps fini, j'ai voulu venir ici pour faire fortune ou plutôt pour vivre à Paris. Et voilà 6 mois que je suis employé au Bureau du Nord à 1,500 francs par an, rien de plus. Forestier murmured, Hang it, that's not much. I should think not. But how can I get out of it? I am alone. I don't know anyone. I can get no one to recommend me. It is not goodwill that is lacking, but means. Forestier murmura, Bigre, ça n'est pas gras. Je te crois. Mais comment faire? Je suis seul, je ne connais personne, je ne peux me recommander de personne. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, c'est la voix. His comrade scanned him from head to foot, like a practical man examining a subject, and then said, in a tone of conviction, You see, my boy, everything depends upon assurance here. A clever fellow can more easily become a minister than an undersecretary. One must obtrude oneself on people, not ask things of them. Son camarade le regarda des pieds à la tête, en homme pratique qui juge un sujet, puis il prononça d'un ton convaincu. Vois-tu, mon vieux, tout dépend de l'aplomb ici. Un homme un peu malin devient plus facilement ministre que sous-chef. Il faut s'imposer et non pas demander. Mais comment diable n'as-tu pas trouvé mieux qu'une place d'employé au Nord? But how the deuce is it that you could not get hold of anything better than a clerk's berth on the Northern Railway? Duroy replied, I looked about everywhere, but could not find anything. But I have something in view, just now. I have been offered a riding master's place at Pellerin's. There I shall get 3,000 francs at the lowest. Duroy reprit, J'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé. Mais j'ai quelque chose en vue maintenant, on m'a proposé d'entrer comme écuyer chez Pellerin. Là, j'aurai 3,000 francs au moins. Forestier stopped short. Don't do that, it is stupid, when you ought to be earning 10,000 francs. You would nip your future in the bud. In your office, at any rate, you are hidden, no one knows you. You can emerge from it if you are strong enough to make your way. Forestier s'arrêta net. Ne fais pas ça. C'est stupide, quand tu devrais gagner 10,000 francs. Tu te fermes l'avenir du coup. Dans ton bureau, au moins, tu es caché. Personne ne te connaît, tu peux en sortir si tu es fort. Mais une fois maître d'armes, c'est fini. But once a riding master, and it is all over. It is as if you were head waiter at a place where all Paris goes to dine. When once you have given riding lessons to people in society or to their children, they will never be able to look upon you as an equal. C'est comme si tu étais maître d'hôtel dans une maison où tout Paris va dîner. Quand tu auras donné des leçons d'escrime aux fils de famille ou à leur père, ils ne pourront jamais plus te considérer comme leur égal. He remained silent for a few moments, evidently reflecting, and then asked, Have you a bachelor's degree? No, I failed to pass twice. That is no matter, as long as you studied for it. If anyone mentions Cicero, or Tiberius, you know pretty well what they are talking about. Il demeura quelques instants silencieux, réfléchissant visiblement, puis demanda, Es-tu bachelier? Non, j'ai échoué 2 fois. Ça ne fait rien, du moment que tu as poussé tes études jusque-là. Si on parle de Cicéron ou de Tibère, tu sais à peu près ce que c'est. Yes, pretty well. Good. No one knows any more, with the exception of a score of idiots who have taken the trouble. It is not difficult to pass for being well informed. The great thing is not to be caught in some blunder. You can maneuver, avoid the difficulty, turn the obstacle, and floor others by means of a dictionary. Men are all as stupid as geese and ignorant as donkeys. Oui, parfaitement. Bon,
Personne n'en sait davantage, à l'exception d'une vingtaine d'imbéciles qui se sont donné la peine d'apprendre. Il n'est pas difficile de passer pour fort. Le truc consiste à ne pas se faire pincer en flagrant délit d'ignorance. On manœuvre, on esquive la difficulté, on tourne l'obstacle et on épate les autres au moyen du dictionnaire. Tous les hommes sont bêtes comme des oies et ignorants comme des carpes. He spoke like a self-possessed blade who knows what life is, and smiled as he watched the crowd go by. But all at once he began to cough, and stopped again until the fit was over, adding, in a tone of discouragement, "Isn't it aggravating not to be able to get rid of this cough? And we are in the middle of summer. Oh, this winter I shall go and get cured at Mentone. Health before everything." Il parlait en gaillard tranquille qui connaît la vie, et il souriait en regardant passer la foule. Mais tout à coup il se mit à tousser et s'arrêta pour laisser finir la quinte. Puis, d'un ton découragé, n'est-ce pas assommant de ne pouvoir se débarrasser de cette bronchite? Et nous voici en plein été. Oh, cet hiver, j'irai me guérir à Menton. La santé avant tout. They halted on the boulevard Poissonnière, before a large glass door, on the inner side of which an open newspaper was pasted. 3 passers-by had stopped and were reading it. Ils s'arrêtèrent devant une grande porte vitrée, derrière laquelle un journal ouvert était collé. 3 personnes, arrêtées, le lisaient. Above the door, stretched in large letters of flame, outlined by gas jets, the inscription La Vie Française. The pedestrians passing into the light, shed by these 3 dazzling words, suddenly appeared as visible as in broad daylight, then disappeared again into darkness. Au-dessus de la porte s'étalait en grandes lettres de feu, tracées par des flammes de gaz, La Vie Française. Et les promeneurs passaient brusquement dans la clarté que jetaient ces 3 mots éclatants, apparaissaient en pleine lumière, puis rentraient dans l'ombre. Forestier pushed the door open, saying, "Come in." Duroy entered, ascended. An ornate yet dirty staircase, visible from the street, passed through an anteroom where 2 messengers bowed to his companion, and reached a kind of waiting room, shabby and dusty, upholstered in dirty green Utrecht velvet, covered with spots and stains, and worn in places, as if mice had been gnawing it. Forestier poussa la porte en disant, "Entre." Duroy entra, monta un escalier luxueux et sale, apparent aux passants de la rue, traversa un antichambre où 2 garçons saluèrent Forestier, puis parvint dans une sorte de salon d'attente, sordide et fripé, tendu de faux velours d'Utrecht vert, criblé de taches et rongé par places, comme si des souris l'eussent grignoté. "Sit down," said Forestier. "I will be back in 5 minutes." And he disappeared through one of the 3 doors opening into the room. "Assieds-toi," dit Forestier. "Je reviens dans 5 minutes." Et il disparut par une des 3 portes qui donnaient dans le salon. A strange, special, indescribable odor, the odor of a newspaper office, floated in the air of the room. Duroy remained motionless, slightly intimidated, above all surprised. From time to time folk passed hurriedly before him, coming in at one door and going out at another, before he had time to look at them. Une odeur étrange, particulière, inexprimable, l'odeur des bureaux de journaux, flottait dans ce lieu. Duroy demeurait immobile, un peu intimidé, surpris surtout. De temps en temps des hommes passaient devant lui, rapidement, entrant par une porte et sortant par l'autre avant qu'il eût le temps de les regarder. They were now young lads, with an appearance of haste, holding in their hand a sheet of paper which fluttered from the hurry of their progress. Now compositors, whose white blouses, spotted with ink, revealed a clean shirt collar and cloth trousers like those of men of fashion, and who carefully carried strips of printed paper, fresh proofs damp from the press. C'étaient tantôt des jeunes gens très jeunes, l'air affairé, et tenant en main une feuille de papier qui voltigeait de leur course, tantôt des ouvriers. Compositeurs dont la blouse blanche tachée d'encre laissait voir un col de chemise propre et un pantalon de drap pareil à celui des bourgeois, et qui portaient délicatement une bande de papier imprimé, une épreuve fraîche encore humide. Sometimes a gentleman entered rather too elegantly attired, his waist too tightly pinched by his frock coat, his leg too well set off by the cut of his trousers, his foot squeezed into a shoe too pointed at the toe, some fashionable reporter bringing in the echoes of the evening. Quelquefois un monsieur entrait, vêtu avec une élégance trop apparente, la taille trop serrée par la redingote, la jambe trop moulée par le pantalon, le pied étreint dans un soulier trop pointu, quelque reporter mondain apportant les échos du soir. Others, too, arrived serious, important-looking men, wearing tall hats with flat brims,
as if this shape distinguished them from the rest of mankind. D'autres encore arrivaient, graves, importants, coiffés de hauts chapeaux à bord plat, comme si cette forme les eût distingués du reste des humains. Forestier reappeared holding the arm of a tall, thin fellow, between 30 and 40 years of age, in evening dress, very dark, with his mustache end stiffened in sharp points, and an insolent and self-satisfied bearing. Forestier reparut tenant par le bras un grand garçon maigre, de 30 à 40 ans, en habit noir, le teint mat, la moustache en croc, et qui avait l'air insolent et content de lui. Forestier said to him, "Good night, dear master." The other shook hand with him, saying, "Good night, my dear fellow," and went downstairs whistling, with his cane under his arm. Forestier lui dit, "Adieu, cher maître." L'autre lui serra la main, "Adieu, mon cher," et il descendit l'escalier en sifflotant, la canne sous le bras. Duroy asked, "Who is that?" "Jacques Rival, you know, the celebrated descriptive writer, the duelist. He has just been correcting his proofs. Guérin, Montel, and here are the 3 best descriptive writers, for facts and points, we have in Paris. He gets 30,000 francs a year here for 2 articles a week." Duroy demanda, "Qui est-ce?" "C'est Jacques Rival. Tu sais bien, le fameux chroniqueur, le duelliste. Il vient de corriger ses épreuves. Guérin, Montel et lui sont les 3 meilleurs chroniqueurs d'esprit et d'information que nous ayons en France. Il gagne ici 30 000 francs par an pour 2 articles par semaine." As they were leaving, they met a short, stout man, with long hair and untidy appearance, who was puffing as he came up the stairs. Forestier bowed low to him. "Norbert de Varenne," said he, the poet, "the author of Les Soliles Morts, another who gets long prices. Every tale he writes for us costs 300 francs, and the longest do not run to 200 lines. But let us turn into the Neapolitan café. I am beginning to choke with thirst." En descendant, ils croisèrent un petit homme à longs cheveux, mal tenu, qui montait en soufflant. Forestier le salua. "Norbert de Varenne, dit-il, le poète, l'auteur des Soleils morts, encore un homme qui gagne gros. Chaque conte qu'il nous donne coûte 300 francs, et les plus longs n'ont pas 200 lignes. Mais entrons au napolitain, j'étouffe de soif." As soon as they were seated at a table in the café, Forestier called for 2 bocks, and drank off his own at a single draught, while Duroy sipped his beer in slow mouthfuls, tasting it and relishing it like something rare and precious. Dès qu'ils furent assis à une table du café, Forestier cria, 2 bocs, et il avala le sien d'un trait, tandis que Duroy buvait la bière à petites gorgées, la savourant et la dégustant comme une chose précieuse et rare. His companion was silent, and seemed to be reflecting. Suddenly, he exclaimed, "Why don't you try journalism?" The other looked at him in surprise, and then said, "But, you know, I have never written anything." Son compagnon se taisait, réfléchissait. Il s'écria tout à coup, "Pourquoi n'essaierais-tu pas du journalisme?" L'autre le regarda avec surprise, puis dit, "Mais, parce que je n'ai jamais rien écrit." "Bah, everyone must begin. I could give you a job to hunt up information for me, to make calls and inquiries. You would have to start with 250 francs a month and your cab hire. Shall I speak to the manager about it?" "Bah, tout le monde a commencé. Moi, je pourrais te faire charger de recherche, d'information, de démarche. Tu aurais, au début, 250 francs et tes voitures payées. Veux-tu que j'en parle au directeur?" "Certainly. Very well. Then, come and dine with me tomorrow. I shall only have 5 or 6 people, the governor, Monsieur Walter, and his wife, Jacques Rival, and Norbert de Varenne, whom you have just seen, and a lady, a friend of my wife. Is it settled?" "Certainement. Alors, fais comme ça, viens dîner chez moi demain. J'ai 5 ou 6 personnes seulement. Le patron, Monsieur Walter, sa femme, Jacques Rival, Norbert de Varenne que tu viens de voir, et une amie de ma femme. Est-ce convenu?" Duroy hesitated, blushing and perplexed. At length he murmured, "You see, I have no clothes." Forestier was astounded. "You have no dress clothes? Hang it all, they are indispensable, though. In Paris one would be better off without a bed than without a dress suit." Duroy hésitait, rougissant et perplexe. Enfin, il murmura, c'est que je n'ai pas de tenue. Forestier fut stupéfait. Comment? Tu n'as pas d'habit? Bigre, ça c'est gênant. À Paris, vois-tu,
Il vaudrait mieux n'avoir pas de lit que de n'avoir pas d'habit. Then, suddenly feeling in his waistcoat pocket, he drew out some gold, took 2 louis, placed them in front of his old comrade, and said in a cordial and familiar tone, "You will pay me back when you can. Hire or arrange to pay by installments for the clothes you want, whichever you like, but come and dine with me tomorrow, 7:30, number 17 rue Fontaine." Puis, tout à coup, fouillant dans son gousset, il en tira de l'or, prit 2 louis, les posa devant son ancien camarade et lui dit d'un ton cordial et familier, "Tu me rendras ça quand tu pourras. Tu loues ou tu achètes, à tempérament. Ou au comptant, ce qu'il te faut, mais viens dîner à la maison demain, 7h30, 17 rue Fontaine." Duroy, confused, picked up the money, stammering, "You are too good. I am very much obliged to you. You may be sure I shall not forget." The other interrupted him. "All right. Another bock, eh?" Waiter, 2 box. Duroy, confus, ramassa l'argent, balbutia. "Tu es trop aimable, je te remercie bien. Sois certain que je n'oublierai pas." L'autre l'interrompit. "Allons, c'est bon. Encore un bock, n'est-ce pas? Garçon, 2 bock." Then, when they had drunk them, the journalist said, "Will you stroll about a bit for an hour?" "Certainly." And they set out again in the direction of the Madeleine. Puis, quand ils les eurent bu, le journaliste demanda, "Veux-tu flâner 1 heure?" "Certainement." Et ils se remirent en route vers la Madeleine. "What shall we do?" said Forestier. "They say that in Paris a lounger can always find something to amuse him, but it is not true. I, when I want to lounge about of an evening, never know where to go." "Que veux-tu faire?" dit Forestier. "On prétend qu'à Paris un flâneur peut toujours s'amuser. C'est faux. Moi, quand je veux flâner, le soir, je ne sais jamais où aller. A drive round the Bois de Boulogne is only amusing with a woman, and one has not always one to hand. The café concerts may please my chemist and his wife, but not me. Then what is there to do? Nothing. Une promenade au bois n'est amusante qu'avec une femme, et on n'en a pas toujours sous la main. Les cafés-concerts peuvent distraire mon pharmacien et sa dame, mais pas moi. Alors, que faire? Rien. There ought to be a summer garden like the Parc Monceau open at night, where one would hear very good music while sipping cool drinks under the trees. It should not be a pleasure resort, but a lounging place, with a high price for entrance in order to attract the fine ladies. Il faudrait un jardin d'été comme le Parc Monceau, ouvert la nuit, où on entendrait de la très bonne musique en buvant des choses fraîches sous les arbres. Ce ne serait pas un lieu de plaisir, mais un lieu de flânerie. On paierait cher pour entrer, afin d'attirer les belles dames. One ought to be able to stroll along well-graveled walks lit up by electric light, and to sit down when one wished to hear the music near or at a distance. We had about the sort of thing formerly at Musard's, but with a smack of the low-class dancing room and too much dance music, not enough space, not enough shade, not enough gloom. It would want a very fine garden, and a very extensive one. It would be delightful. Where shall we go? On pourrait marcher dans des allées bien sablées, éclairées à l'électricité, et s'asseoir quand on voudrait pour écouter la musique de près ou de loin. Nous avons eu à peu près ça autrefois chez Musard, mais avec un goût de bastringue et trop de danse, pas assez d'ampleur, pas assez d'ombre, pas assez de sombre. Il faudrait un jardin très beau et très vaste. Ce serait charmant. Où veux-tu aller? Duroy, rather perplexed, did not know what to say. At length he made up his mind. "I have never been in the Folies Bergerac. I should not mind taking a look round there," he said. Duroy, perplexe, ne savait que répondre. Enfin il se décida. "Je ne connais pas les Folies Bergères. J'irai volontiers voir ça." "The Folies Bergerac," exclaimed his companion. "The deuce! We shall roast there, as in an oven. But very well. Then it is always funny there." And they turned on their heels to make their way to the rue du Faubourg Montmartre. "Les Folies Bergerac," s'écria son compagnon, bigre. "Nous allons cuire là-dedans comme dans un four. Mais soit, c'est toujours drôle." Et ils pivotèrent sur leurs talons pour s'en aller vers la rue du Faubourg Montmartre. The lit-up front of the establishment threw a bright light into the 4 streets, which met in front of it. A string of cabs were waiting for the close of the performance. La façade illuminée de l'établissement jetait une grande lueur dans les 4 rues qui se joignent devant elle. Une file de fiacres attendait la sortie. Forestier was walking in when Duroy checked him.
You are passing the pay-box, said he. I never pay, was the reply, in a tone of importance. Forestier entrait quand Duroy l'arrêta. Tu passes devant le contrôle. L'autre répondit d'un ton important. Avec moi on ne paie pas. When he approached the check-takers, they bowed, and one of them held out his hand. The journalist asked, Have you a good box? Certainly, Monsieur Forestier. He took the ticket held out to him, pushed the padded door with its leather borders, and they found themselves in the auditorium. Quand il s'approcha des contrôleurs, ils le saluèrent. L'un d'eux-mêmes lui tendit la main. Le journaliste demanda, Avez-vous une bonne loge? Mais certainement, Monsieur Forestier. Il prit le coupon qu'on lui tendait, poussa la porte matelassée à bordure de cuir, et ils se trouvèrent dans la salle. Tobacco smoke slightly veiled, like a faint mist, the stage and the further side of the theater. Rising incessantly in thin white spirals from the cigars and pipes, this light fog ascended to the ceiling, and there accumulating, formed under the dome, above the crowded gallery, a cloudy sky. Une buée de tabac voilait un peu, comme un très fin brouillard, les lointains de la scène et les derniers plans de la salle. Et s'élevant sans cesse, en minces filets blanchâtres, des cigares et des pipes de tous les spectateurs, cette vapeur légère montait toujours, s'accumulait au plafond, et formait, sous le dôme, au-dessus de la galerie du premier étage, un ciel nuageux de fumée. In the broad corridor leading to the circular promenade, a group of women were awaiting newcomers in front of one of the bars, at which sat enthroned 3 painted and faded vendors of love and liquor. Dans le vaste couloir d'entrée qui mène au promenoir circulaire, où rôde la tribu des filles, mêlée à la foule sombre des hommes, un groupe de femmes attendait les arrivants devant un des 3 comptoirs où trônaient, fardés et défraîchis, 3 marchandes de boissons et d'amour. The tall mirrors behind them reflected their backs and the faces of passers-by. Forestier pushed his way through the groups, advancing quickly with the air of a man entitled to consideration. Les hautes glaces, derrière elles, reflétaient leur dos et les visages des passants. Forestier fendait les groupes, avançait vite, en homme qui a droit à la considération. He went up to a box-keeper. Box 17, said he. This way, sir, and they were shut up in a little open box, draped with red, and holding for chairs of the same color, so near to one another that one could scarcely slip between them. Il aborda une ouvreuse, loge 17, par ici, monsieur. Et on les enferma dans une petite loge ouverte, tapissée de rouge, et qui contenait 4 chaises de même couleur, si rapprochées qu'on pouvait à peine se glisser entre elles. The 2 friends sat down. To the right, as to the left, following a long curved line, the 2 ends of which joined the proscenium, a row of similar cribs held people seated in like fashion, with only their heads and chests visible. Les 2 amis s'assirent. À droite comme à gauche, suivant une longue ligne courbe, s'allongeait une suite de loges semblables, contenant des gens assis de la même façon, et dont on ne voyait que le buste et les têtes. On the stage, 3 young fellows in fleshings, one tall, one of middle size, and one small, were executing feats in turn upon a trapeze. Sur la scène, 3 jeunes hommes en maillot collant, un grand, un moyen, un petit, faisaient, tour à tour, des exercices sur un trapèze. The tall one first advanced with short, quick steps, smiling and waving his hand as though wafting a kiss. Le grand s'approcha d'abord, à pas courts et rapides, en souriant, et salua avec des grâces de danseur. The muscles of his arms and legs stood out under his tights. He expanded his chest to take off the effect of his too prominent stomach, and his face resembled that of a barber's block, for a careful parting divided his locks equally on the center of the skull. On voyait saillir les muscles de ses bras et de ses jambes sous le maillot. Il bombait sa poitrine pour dissimuler le commencement d'un ventre suspect, et sa figure avait quelque chose d'un garçon coiffeur, car une raie soigneuse divisait sa chevelure en 2 parties égales, juste au milieu du crâne. He gained the trapeze by a graceful bound, and hanging by the hands, whirled round it like a wheel at full speed, or, with stiff arms and straightened body, held himself out horizontally in space. Il atteignit son trapèze d'un bond gracieux, pendu par les mains, tournait autour comme une roue lancée, ou bien, les bras raidis, le corps droit, il se tenait immobile, couché horizontalement dans le vide, attaché seulement à la barre fixe par la force des poignets. Then he jumped down, saluted the audience again with a smile amidst the applause of the stalls, and went and leaned against the scenery,
showing off the muscles of his legs at every step. Puis il sautait à terre, saluait de nouveau en souriant sous les applaudissements de l'orchestre et allait se coller contre le décor en montrant à chaque pas la musculature de sa jambe. The second, shorter and more squarely built, advanced in turn and went through the same performance, which the third also recommenced amidst most marked expressions of approval from the public. Le second, moins haut et plus trapu, s'avança à son tour et recommença le même exercice, que le troisième exécuta encore aux applaudissements plus vifs du public réchauffé. But Duroy scarcely noticed the performance, and, with head averted, kept his eyes on the promenade behind him, full of men and prostitutes. Mais Duroy ne regardait guère le spectacle. La tête tournée, il contemplait sans cesse le promenoir plein d'hommes et de prostituées. Said Forestier to him, "Look at the stalls. Nothing but middle-class folk with their wives and children, good noodle-pates who come to see the show. In the boxes, men about town, some artistes, some girls, good second-raters. And behind us, the strangest mixture in Paris." Forestier lui dit, "Regarde l'orchestre, rien que des bourgeois avec leurs femmes et leurs enfants, de bonnes têtes stupides qui viennent pour voir. Aux loges, des boulevardiers, quelques artistes, quelques filles de demi-choix. Et, derrière nous, le plus drôle mélange qui soit dans Paris. Who are these men? Watch them. There is something of everything of every profession and every caste, but blackguardism predominates. There are clerks of all kinds, bankers' clerks, government clerks, shopmen, reporters, ponces, officers in plain clothes, swells in evening dress, who have dined out and have dropped in here on their way from the opera to the Theatre d'Italiens. And then again, too, quite a crowd of suspicious folk who defy analysis. Quels sont ces hommes? Observe-les. Il y a de tout, de toutes les professions et de toutes les castes, mais la crapule domine. Voici des employés, employés de banques, de magasins, de ministères, des reporters, des souteneurs, des officiers en bourgeois, des gommeux en habits, qui viennent de dîner au cabaret et qui sortent de l'opéra avant d'entrer aux Italiens, et puis encore tout un monde d'hommes suspects qui défient l'analyse. As to the women, only one type, the girl who sups at the American cafe, the girl at 1 or 2 Louis, who looks out for foreigners at 5 Louis, and lets her regular customers know when she is disengaged. We have known them for the last 10 years. We see them every evening all the year round in the same places, except when they are making a hygienic sojourn at Saint-Lazare or at L'Orsine. Quant aux femmes, rien qu'un type, la fille qui soupe au café américain, à 40 sous le cachet et qui cherche l'étranger à 5 louis et l'habitué de son quartier à 20 francs. On les connaît toutes depuis 10 ans, on les voit. Tous les soirs, toute l'année, aux mêmes places, sauf quand elles font une station hygiénique à Saint-Lazare ou à l'Oursine. Duroy no longer heard him. One of these women was leaning against their box and looking at him. She was a stout brunette, her skin whitened with paint, her black eyes lengthened at the corners with pencil and shaded by enormous and artificial eyebrows. Duroy n'écoutait plus. Une de ces femmes, accoudée sur l'horloge, le regardait. C'était une grosse brune à la chair blanchie par la pâte, aux yeux noirs, allongés, soulignés, ombrés par d'énormes sourcils factices. Her too exuberant bosom stretched the dark silk of her dress almost to bursting, and her painted lips, red as a fresh wound, gave her an aspect bestial, ardent, unnatural, but which, nevertheless, aroused desire. Sa poitrine trop grasse tendait la soie sombre de sa robe, et ses lèvres peintes, rouges comme une plaie, lui donnaient quelque chose de bestial, d'ardent, d'outrageusement factice, mais qui allumait le désir cependant. She beckoned with her head one of the friends who was passing, a blonde with red hair and stout, like herself, and said to her, in a voice loud enough to be heard, "There's a pretty fellow. If he would like to have me for 10 Louis, the first should not say no." Elle appela, d'un signe de tête, une de ses amies qui passait, une blonde aux cheveux rouges, grasse aussi, et elle lui dit, d'une voix assez forte pour être entendue, "Tiens, voilà un joli garçon. S'il veut de moi pour 10 louis, je ne dis pas non." Forestier turned and tapped Duroy on the knee, with a smile. "That is meant for you. You are a success, my dear fellow. I congratulate you." The ex-sub-officer blushed and mechanically fingered the 2 pieces of gold in his waistcoat pocket. Forestier se retourna et tapant sur le genou de Duroy. "C'est pour toi, ça. Tu as du succès, mon vieux. Mes compliments." L'ancien sous-officier rougissait et tâtait machinalement les 2 pièces d'or dans la poche de son gilet. The curtain had dropped,
and the orchestra was now playing a waltz. Duroy said, "Suppose we take a turn round the promenade." "Just as you like." They left their box, and were at once swept away by the throng of promenaders. Le rideau était tombé. L'orchestre maintenant jouait une valse. Duroy dit, "Si nous faisions un tour de promenoir, comme tu voudras." Ils sortirent de leur loge et furent aussitôt emportés dans le courant des promeneurs. Pushed, pressed, squeezed, shaken, they went on, having before their eyes a crowd of hats. The girls in pairs passed amidst this crowd of men, traversing it with facility, gliding between elbows, chests, and backs as if quite at home, perfectly at their ease, like fish in water, amidst this masculine flood. Poussés, pressés, serrés, ballottés, ils allaient, ayant devant les yeux un peuple de chapeaux. Et les filles, deux par deux, passaient dans cette cohue d'hommes, la traversaient avec facilité, glissaient entre les coudes, entre les poitrines, entre les dos, comme si elles eussent été parfaitement à leur aise, parfaitement à leur place, à la façon de poissons dans l'eau, au milieu de ce flot de mâles. Duroy, charmed, let himself be swept along, drinking in with intoxication the air vitiated by tobacco, the odor of humanity, and the perfumes of the hussies. But Forestier sweated, puffed, and coughed. Duroy, ravi, se laissait aller, buvait avec ivresse l'air vicié par le tabac, par l'odeur humaine et les parfums des drôlesses. Mais Forestier suait, soufflait, toussait. "Let us go into the garden," said he. And turning to the left, they entered a kind of covered garden, cooled by two large and ugly fountains. Men and women were drinking at zinc tables, placed beneath evergreen trees growing in boxes. "Allons au jardin," dit-il. Et tournant à gauche, ils entrèrent dans une espèce de jardin couvert que rafraîchissaient deux grandes et vilaines fontaines. Sous des ifs et des tuyas en caisse, des hommes et des femmes buvaient sur des tables de zinc. "Another bock, eh?" said Forestier. Willingly, they sat down and watched the passing throng. "Encore un bock?" dit Forestier. "Volontiers." Ils s'assirent et regardèrent passer la foule. From time to time a woman would stop and ask, with stereotyped smile, "Are you going to stand me anything?" And as Forestier answered, "A glass of water from the fountain," she would turn away, muttering, "Go on, you duffer." De temps en temps, une rôdeuse s'arrêtait, puis demandait, avec un sourire banal, "M'offrez-vous quelque chose?" Et comme Forestier répondait, "Un verre d'eau à la fontaine," elle s'éloignait en murmurant, "Va donc, chameau." But the stout brunette, who had been leaning, just before, against the box occupied by the two comrades, reappeared, walking proudly arm in arm with the stout blonde. They were really a fine pair of women, well matched. Mais la grosse brune qui s'appuyait tout à l'heure derrière la loge des deux camarades reparut, marchant fièrement sous le bras de la grosse blonde. Cela faisait vraiment un beau couple de femmes, bien assorties. She smiled on perceiving Duroy, as though their eyes had already told secrets, and taking a chair, sat down quietly in face of him, and making her friend sit down, too, gave the order in a clear voice, "Waiter, 2 grenadines." Elle sourit en apercevant Duroy, comme si leurs yeux se fussent déjà dit des choses intimes, et prenant une chaise, s'assit tranquillement en face de lui, puis fit asseoir son ami, et commanda d'une voix claire, "Garçon, 2 grenadines." Forestier, rather surprised, said, "You make yourself at home." She replied, "It is your friend that captivates me. He is really a pretty fellow. I believe that. I could make a fool of myself for his sake." Forestier, surpris, prononça, "Tu te gênes, toi?" Elle répondit, "C'est ton ami qui me séduit. Vraiment, il est gentil garçon. Je crois que je ferai des folies pour lui." Duroy, intimidated, could find nothing to say. He twisted his curly mustache, smiling in a silly fashion. The waiter brought the drinks, which the women drank off at a draught. Then they rose, and the brunette, with a friendly nod of the head and a tap on the arm with her fan, said to Duroy, "Thanks, dear, you are not very talkative." Duroy, intimidé, ne trouvait rien à dire. Il roulait sa moustache frisée entre ses doigts et souriait d'une façon niaise. Le garçon apporta les sirops que les femmes burent d'un trait. Puis elles se levèrent, et la brune, avec un petit salut amical de la tête et un petit coup d'éventail sur le bras, dit à Duroy, "Merci, mon chat, tu n'es pas bavard." And they went off swaying their trains. Forestier laughed. "I say, old fellow,
You are very successful with the women. You must look after it. It may lead to something. Et elles s'en allèrent en balançant leur queue. Forestier riait. Dis donc, mon vieux, tu as du succès auprès des femmes. Il faut soigner ça. Ça peut te mener loin. He was silent for a moment, and then continued in the dreamy tone of men who think aloud. It is through them, too, that one gets on quickest. And as Duroy still smiled without replying, he asked, Are you going to stop any longer? I have had enough of it. I am going home. Il se tut une minute, puis reprit, de ce ton rêveur des gens qui pensent tout haut. C'est encore par elle qu'on arrive le plus vite. Et comme Duroy souriait toujours sans répondre, il demanda, Est-ce que tu restes encore? Moi, j'en ai assez, je rentre. The other murmured, Yes, I shall stay a little longer. It is not late. Forestier rose. Well, good night then. Till tomorrow. Don't forget. 17 Rue Fontaine, at 7:30. That is settled. Till tomorrow. Thanks. L'autre murmura. Oui, je reste encore un peu. Il n'est pas tard. Forestier se leva. Eh bien, adieu alors. À demain. N'oublie pas, 17, rue Fontaine, à 7h30. C'est entendu. À demain. Merci. They shook hands, and the journalist walked away. As soon as he had disappeared, Duroy felt himself free, and again he joyfully felt the 2 pieces of gold in his pocket. Then, rising, he began to traverse the crowd, which he followed with his eyes. Ils se serrèrent la main, et le journaliste s'éloigna. Aussitôt qu'il eut disparu, Duroy se sentit libre et de nouveau il tâta joyeusement les 2 pièces d'or dans sa poche. Puis, se levant, il se mit à parcourir la foule qu'il fouillait de l'œil. He soon caught sight of the 2 women, the blonde and the brunette, who were still making their way, with their proud bearing of beggars, through the throng of men. Il aperçut bientôt les 2 femmes, la blonde et la brune, qui cheminaient toujours, de leur allure fière de mendiante, à travers la cohue des mâles. He went straight up to them, and when he was quite close he no longer dared to do anything. The brunette said, Have you found your tongue again? He stammered, by Jove, without being able to say anything else. Il alla droit vers elle, et quand il fut tout près, il n'osa plus rien. La brune lui dit, As-tu retrouvé ta langue? Il balbutia, Parbleu, sans parvenir à prononcer autre chose. The 3 stood together, checking the movement, the current of which swept round them. All at once she asked, Will you come home with me? And he, quivering with desire, answered roughly, Yes, but I have only a louis in my pocket. Ils restaient tous 3 debout, arrêtés, gênant le mouvement, formant un remous autour d'eux. Alors elle demanda tout à coup, Viens-tu chez moi? Et lui, frémissant de convoitise, répondit brutalement, Oui, mais je n'ai qu'un louis dans ma poche. She smiled indifferently. It is all the same to me, and took his arm in token of possession. As they went out he thought that with the other louis he could easily hire a suit of dress clothes for the next evening. Elle sourit avec indifférence, ça m'est égal. Et elle prit son bras en signe de possession. En sortant, il pensait qu'avec l'autre louis il pourrait facilement se procurer, en location, un habit noir pour le lendemain. Monsieur Forestier, if you please. 3rd floor, the door on the left, the concierge had replied, in a voice the amiable tone of which betokened a certain consideration for the tenant, and Georges Duroy ascended the stairs. Monsieur Forestier, s'il vous plaît, 3e étage, la porte à gauche, avait répondu le concierge d'une voix dont le ton aimable témoignait d'une certaine considération pour le locataire, et Georges Duroy monta l'escalier. He felt somewhat abashed, awkward, and ill at ease. He was wearing a dress suit for the first time in his life, and was uneasy about the general effect of his toilet. Il se sentait un peu honteux, gêné, mal à l'aise. Il portait un habit pour la première fois de sa vie, et l'ensemble de sa toilette l'inquiétait. He felt it was altogether defective, from his boots, which were not of patent leather, though neat, for he was naturally smart about his footgear, to his shirt, which he had bought that very morning for 4 francs 50 centimes at the Mascassin du Louvre, and the limp front of which was already rumpled. Il la sentait défectueuse en tout point, depuis ses chaussures qui n'étaient point vernies, bien qu'assez élégantes, car il avait la coquetterie du pied, jusqu'à sa chemise achetée le matin même 4 francs 50 au magasin du Louvre, et dont le plastron trop mince se cassait déjà. His everyday shirts were all more or less damaged, so that he had not been.
able to make use of even the least worn of them. His trousers, rather too loose, set off his leg badly, seeming to flap about the calf with that creased appearance which second-hand clothes present. Ses chemises de tous les jours étaient toutes plus ou moins avariées, de sorte qu'il n'avait pu utiliser même la moins abîmée. Son pantalon, trop large, dessinait mal la jambe et semblait s'enrouler autour du mollet, avec cette apparence fripée que prennent les vêtements d'occasion. The coat alone did not look bad, being by chance almost a perfect fit. He was slowly ascending the stairs with beating heart and anxious mind, tortured above all by the fear of appearing ridiculous, when suddenly he saw in front of him a gentleman in full dress looking at him. Seul l'habit n'allait pas mal, se trouvant presque juste par hasard. Il montait lentement les marches, le cœur battant, l'esprit anxieux, harcelé surtout par la crainte d'être ridicule, et soudain il aperçut en face de lui un monsieur en grande tenue qui le regardait. They were so close to one another that Duroy took a step back and then remained stupefied. It was himself, reflected by a tall mirror on the first-floor landing. Il se trouvait si près l'un de l'autre que Duroy fit un mouvement en arrière, puis demeura stupéfait. C'était lui-même, reflété par une haute glace du premier étage. A thrill of pleasure shot through him to find himself so much more presentable than he had imagined. Only having a small shaving glass in his room, he had not been able to see himself all at once, and as he had only an imperfect glimpse of the various items of his improvised toilet, he had mentally exaggerated its imperfections, and harped to himself on the idea of appearing grotesque. Un élan de joie le traversa, tant il se jugea mieux qu'il ne l'avait craint. N'ayant chez lui qu'un petit miroir à barbe, il n'avait pu se contempler entièrement, et comme il n'apercevait qu'imparfaitement les diverses pièces de sa toilette improvisée, il s'exagérait les imperfections, s'affolait à l'idée d'être grotesque. But on suddenly coming upon his reflection in the mirror, he had not even recognized himself. He had taken himself for someone else, for a gentleman whom at the first glance he had thought very well dressed and fashionable-looking. Mais voilà qu'en s'apercevant brusquement dans la glace, il ne s'était même pas reconnu. Il s'était pris pour un autre, pour un homme du monde qu'il avait trouvé fort bien au premier coup d'œil. And now, looking at himself carefully, he recognized that really the general effect was satisfactory. He studied himself as actors do when learning their parts. He smiled, held out his hand, made gestures, expressed sentiments of astonishment, pleasure, and approbation, and essayed smiles and glances, with a view of displaying his gallantry towards the ladies, and making them understand that they were admired and desired. Et maintenant qu'il se regardait avec soin, il reconnaissait que l'ensemble était vraiment satisfaisant. Alors il s'étudia comme font les acteurs pour apprendre leur rôle. Il se sourit, se tendit la main, fit des gestes, exprima des sentiments d'étonnement, de plaisir et d'approbation, chercha les degrés du sourire et les intentions de l'œil pour se montrer galant auprès des dames, leur faire comprendre qu'on les admire et qu'on les désire. A door opened somewhere. He was afraid of being caught, and hurried upstairs, filled with the fear of having been seen grimacing thus by one of his friend's guests. Une porte s'ouvrit quelque part. Il eut peur d'être surpris et il se mit à monter vivement, avec la crainte d'avoir été vu grimaçant ainsi par quelque invité de son ami. On reaching the second story, he noticed another mirror, and slackened his pace to view himself in it as he went by. His bearing seemed to him really graceful. He walked well. En arrivant au second étage, il aperçut une autre glace et il ralentit sa marche, pour se regarder passer. Sa tournure lui parut vraiment élégante. Il marchait bien. And now he was filled with an unbounded confidence in himself. Certainly, he must be successful with such an appearance, his wish to succeed, his native resolution, and his independence of mind. He wanted to run, to jump, as he ascended the last flight of stairs. Et une confiance immodérée en lui-même emplit son âme. Certes, il réussirait avec cette figure-là et sa volonté de parvenir et la résolution qu'il se connaissait et l'indépendance de son esprit. Il eut envie de courir, de sauter en montant le dernier étage. He stopped in front of the third mirror, twirled his mustache, as he had a trick of doing, took off his hat to run his fingers through his hair, and muttered half aloud, as he often did, "What a capital notion." Then raising his hand to the bell handle, he rang. Il s'arrêta devant la troisième glace,
frisa sa moustache d'un mouvement habituel, ôta son chapeau pour ajuster sa chevelure et murmura à mi-voix, comme il faisait souvent, « Quelle excellente invention !» Puis, tendant la main vers le timbre, il sonna. The door opened almost at once, and he found himself face to face with a manservant out of livery, serious, clean-shaven, and so perfect in his get-up that Duroy became uneasy again, without understanding the reason of his vague emotion, due, perhaps, to an unwitting comparison of the cut of their respective garments. La porte s'ouvrit aussitôt et il se trouva en face d'un valet de chambre en habit noir, grave, rasé, si parfait de tenue que Duroy se troubla de nouveau sans comprendre d'où lui venait cette vague émotion, due peut-être à une comparaison instinctive entre la coupe de leurs habits. The manservant, who had patent leather shoes, asked, as he took the overcoat which Duroy had carried on his arm, to avoid exposing the stains on it, "Whom shall I announce?" And he announced the name through a door with a looped-back draping leading into a drawing-room. Ce domestique, qui avait des souliers vernis, demanda en prenant le par-dessus que Duroy tenait sur son bras par crainte d'étaler les taches. « Qui dois-je annoncer ?» Et il jeta le nom derrière une portière soulevée dans un salon. But Duroy, suddenly losing his assurance, felt himself breathless and paralyzed by terror. He was about to take his first step in the world he had looked forward to and longed for. He advanced, nevertheless. Mais Duroy, perdant soudain son aplomb, se sentit perclus de terreur, haletant. Il allait faire son premier pas dans le monde attendu et espéré. Il s'avança pourtant. A fair young woman, quite alone, was standing awaiting him in a large room, well lit up and full of plants as a greenhouse. He stopped short, quite disconcerted. Who was this lady who was smiling at him? Une jeune femme blonde, toute seule, l'attendait debout, dans une grande pièce bien éclairée et pleine de plantes comme une serre. Il s'arrêta net, tout décontenancé. Qui était cette dame qui souriait? Then he remembered that Forestier was married, and the thought that this pretty and elegant blonde must be his friend's wife completed his alarm. He stammered, "Madam, I am—" Puis il se souvint que Forestier était marié, et la pensée que cette jolie dame élégante et blonde devait être la femme de son ami acheva de l'affoler. Ayal balbutia, "Madam, je suis." She held out her hand, saying, "I know, sir. Charles has told me of your meeting last evening, and I am very pleased that he had the idea of asking you to dine with us today." Elle tendit la main. "Je sais, monsieur. Charles m'a raconté votre rencontre d'hier soir, et je suis très heureuse qu'il ait eu l'idée de vous prier à dîner aujourd'hui." He blushed up to his ears, not knowing what to say, and felt himself examined from head to foot, reckoned up, and judged. He longed to excuse himself, to invent some pretext for explaining the deficiencies of his toilet, but he could not think of one, and did not dare touch on this difficult subject. Il rougit jusqu'aux oreilles, ne sachant plus que dire, et il se sentait examiné, inspecté des pieds à la tête, pesé, jugé. Il avait envie de s'excuser, d'inventer une raison pour expliquer les négligences de sa toilette, mais il ne trouvait rien et n'osait pas toucher à ce sujet difficile. He sat down on an armchair she pointed out to him, and as he felt the soft and springy velvet-covered seat yield beneath his weight, as he felt himself, as it were, supported and clasped by the padded back and arms, it seemed to him that he was entering upon a new and enchanting life, that he was taking possession of something delightful, that he was becoming somebody, that he was saved, and he looked at Madame Forestier, whose eyes had not quitted him. Il s'assit sur un siège qu'elle lui désignait, et quand il sentit ployer sous lui ce velours souple et doux, quand il se sentit enfoncé, appuyé, embrassé par ce meuble caressant dont le dossier et les bras capitonnés le soutenaient délicatement, il lui sembla qu'il entrait dans une vie nouvelle et charmante, qu'il prenait possession de quelque chose de délicieux, qu'il devenait quelqu'un, qu'il était sauvé, et il regarda Madame Forestier dont l'œil ne l'avait point quitté. She was attired in a dress of pale blue cashmere, which set off the outline of her slender waist and full bust. Her arms and neck issued from a cloud of white lace, with which the bodice and short sleeves were trimmed, and her fair hair, dressed high, left a fringe of tiny curls at the nape of her neck. Elle était vêtue d'une robe de cachemire bleu pâle qui dessinait bien sa taille souple et sa poitrine grasse. Les bras et la gorge sortaient d'un flot de dentelle blanche dont étaient garnis le corsage et les courtes manches, et les cheveux blonds, frisés, montés, laissaient tomber quelques mèches folles sur la nuque. Duroy recovered his assurance beneath her glance, which reminded him,
without his knowing why, of that of the girl met overnight at the Folies. Bergera. She had gray eyes of a bluish gray, which imparted to them a strange expression, a thin nose, full lips, a rather fleshy chin, and irregular but inviting features, full of archness and charm. Duroy se rassura sous ce regard qui lui rappelait, sans qu'il sût pourquoi, celui de la fille rencontrée la veille aux Folies Bergères. Elle avait les yeux gris, d'un gris bleuté qui leur donnait un caractère étrange, le nez mince, les lèvres fortes, le menton un peu charnu, une figure irrégulière et séduisante, pleine de gentillesse et de malice. It was one of those faces, every trait of which reveals a special grace, and seems to have its meaning, every movement to say or to hide something. After a brief silence, she asked, "Have you been long in Paris?" C'était un de ces visages de femme dont chaque trait a sa signification et semble parler, dont chaque mouvement paraît avouer ou cacher quelque chose. Après un court silence, elle demanda, "Il y a longtemps que vous êtes à Paris?" He replied slowly, recovering his self-possession, "A few months only, madam. I have a berth in one of the railway companies, but Forestier holds out the hope that I may, thanks to him, enter journalism." Il répondit en reprenant peu à peu son aplomb. "Quelques mois seulement, madame. J'occupe un emploi dans les chemins de fer, mais Forestier m'a fait espérer que je pourrais, grâce à lui, entrer dans le journalisme." She smiled more plainly and kindly, and murmured, lowering her voice, "Yes, I know." The bell had rung again. The servant announced Madame de Morel. Elle sourit plus franchement et plus bienveillamment, et murmura en baissant la voix, "Je sais." La sonnette ayant tinté de nouveau, le domestique annonça, Madame de Marelle. This was a little brunette, who entered briskly, and seemed to be outlined, modeled, as it were, from head to foot in a dark dress made quite plainly. C'était une petite brune qui entra vivement, et semblait dessiner, moulée des pieds à la tête dans une robe sombre toute simple. A red rose placed in her black hair caught the eye at once, and seemed to stamp her physiognomy, accentuate her character, and strike the sharp and lively note needed. A little girl in short frocks followed her. Une rose rouge piquée dans ses cheveux noirs attirait l'œil tout d'abord, semblait marquer sa physionomie, accuser son caractère spécial, donner la note vive et voulue. Une fillette en robe courte la suivait. Madame Forestier darted forward, exclaiming, "Good evening, Clotilde. Good evening, Madeleine." They kissed one another, and then the child offered her forehead, with the assurance of a grown-up person, saying, "Good evening, cousin." Madame Forestier s'élança, "Bonsoir, Clotilde. Bonsoir, Madeleine." Elles s'embrassèrent. Puis l'enfant tendit son front avec une assurance de grande personne, en prononçant, "Bonsoir, cousine." Madame Forestier kissed her, and then introduced them, saying, "Monsieur Georges Duroy, an old friend of Charles, Madame de Morel, my friend, and in some degree my relation." She added, "You know we have no ceremonious affectation here. You quite understand, eh?" Madame Forestier la baisa, puis fit les présentations. Monsieur Georges Duroy, un bon camarade de Charles. Madame de Marelle, mon amie, et, j'ose le dire, ma parente. Elle ajouta, "Ici, nous ne sommes pas cérémonieux, vous savez. C'est convenu, n'est-ce pas?" The young man bowed. The door opened again, and a short, stout gentleman appeared, having on his arm a tall, handsome woman, much younger than himself, and of distinguished appearance and grave bearing. Le jeune homme salua. La porte se rouvrit, et un petit homme bedonnant parut, donnant le bras à une grande et belle femme, plus haute que lui, beaucoup plus jeune, de manière distinguée et d'allure grave. They were Monsieur Walter, a Jew from the south of France, deputy, financier, capitalist, and manager of the Vie Française, and his wife, the daughter of Monsieur Basseler-Ravelau, the banker. C'était Monsieur Walter, juif du Midi, député, financier, homme d'affaires à poigne et directeur de la Vie Française, avec sa femme, née Basile Ravalot, fille du banquier de ce nom. Then came, one immediately after the other, Jacques Rival, very elegantly got up, and Norbert de Varenne, whose coat collar shone somewhat from the friction of the long locks falling on his shoulders, and scattering over them a few specks of white scurf. Puis entrèrent, coup sur coup, Jacques Rival, très élégant, et Norbert de Varenne, dont le col d'habit luisait un peu sous les longs cheveux qui tombaient sur les épaules en répandant quelques grains de pellicule blanche. His badly tied cravat looked as if it had already done duty.
He advanced with the air and graces of an old beau, and taking Madame Forestier's hand, printed a kiss on her wrist. As he bent forward, his long hair spread like water over her bare arm. Sa cravate mal nouée semblait avoir déjà servi. Il s'avança avec des grâces de vieux beau et prenant la main de Madame Forestier, déposa un baiser sur le poignet. Quand il se redressa, ses longs cheveux s'étalèrent comme de l'eau sur le bras nu de la jeune femme. Forestier entered in his turn, offering excuses for being late. He had been detained at the office of the paper by the Morel affair. Monsieur Morel, a radical deputy, had just addressed a question to the ministry respecting a vote of credit for the colonization of Algeria. Forestier entra à son tour, s'excusant d'être en retard. Il avait été retenu au journal par l'affaire Morel. Monsieur Morel, député radical, venait d'adresser une question au ministère au sujet d'une demande de crédit pour la colonisation de l'Algérie. The servant announced, "Dinner is served, madam," and they passed into the dining room. Duroy found himself seated between Madame de Morel and her daughter. He again felt ill at ease, being afraid of making some mistake in the conventional handling of forks, spoons, and glasses. Le domestique annonça, "Madame est servie," et l'on passa dans la salle à manger. Duroy se trouvait placé entre Madame de Marelle et sa fille. Il se sentit de nouveau gêné, ayant peur de commettre quelque erreur dans le maniement conventionnel de la fourchette, des cuillères et des verres. There were 4 of these, one of a faint blue tint. What could be meant to be drunk out of that? Nothing was said while the soup was being consumed, and then Norbert de Varenne asked, "Have you read the Gautier case? What a funny business it is." Il y en avait 4, dont un légèrement teinté de bleu. Que pouvait-on boire dans celui-là? On ne dit rien pendant qu'on mangeait le potage. Puis Norbert de Varenne demanda, "Avez-vous lu le procès Gautier? Quelle drôle d'affaire." After a discussion on this case of adultery, complicated with blackmailing, followed. They did not speak of it as the events recorded in newspapers are spoken of in private families, but as a disease is spoken of among doctors or vegetables among market gardeners. Alors on discuta cette affaire d'adultère compliquée de chantage. On n'en parlait point comme on parle, dans les familles bourgeoises, des événements racontés dans les feuilles publiques, mais comme on parle d'une maladie entre médecins ou de légumes entre marchands. They were neither shocked nor astonished at the facts, but sought out their hidden and secret motives with professional curiosity and an utter indifference for the crime itself. They sought to clearly explain the origin of certain acts, to determine all the cerebral phenomena which had given birth to the drama, the scientific result due to an especial condition of mind. On n'était ni indigné, ni surpris, ni ému des faits, mais on en cherchait les causes profondes, secrètes, avec une curiosité professionnelle et une absolue indifférence pour le crime lui-même. On tâchait d'expliquer nettement les origines de certains actes, de déterminer tous les phénomènes cérébraux qui avaient fait naître le drame, résultat scientifique d'un état d'esprit particulier. The women, too, were interested in this investigation. And other recent events were examined, commented upon, turned so as to show every side of them, and weighed correctly, with a practical glance, and from the especial standpoint of dealers in news, and vendors of the drama of life at so much a line, just as articles destined for sale are examined, turned over, and weighed by tradesmen. Les femmes aussi s'intéressaient à cette poursuite. Et d'autres événements récents furent examinés, commentés, tournés sur toute leur face, pesés exactement, avec ce coup d'œil pratique et cette manière de voir spéciale des marchands de nouvelles, des débitants du drame humain à la ligne, comme on examine, comme on retourne et comme on pèse, chez les commerçants, les objets qu'on va livrer au public. Then it was a question of a duel, and Jacques Rival spoke. This was his business. No one else could handle it. Duroy dared not put in a word. He glanced from time to time at his neighbor, whose full bosom captivated him. Puis ce fut une question de duel, et Jacques Rival prit la parole. Cela le regardait, personne autre ne pouvait traiter ce sujet. Duroy n'osait point placer un mot. Il regardait parfois sa voisine, dont la poitrine ronde le séduisait. A diamond, suspended by a thread of gold, dangled from her ear like a drop of water that had rolled down it. From time to time she made an observation, which always brought a smile to her hearer's lips. She had a quaint, pleasant wit,
That of an experienced tomboy who views things with indifference and judges them with frivolous and benevolent skepticism. Un diamant suspendu à un fil d'or pendait à son oreille comme une goutte d'eau qui aurait coulé le long. De temps en temps, elle faisait une remarque qui amenait toujours un sourire sur les lèvres des auditeurs. Elle avait un esprit drôle et gentil, un esprit de gamine expérimentée qui regarde les choses avec insouciance et les juge avec un scepticisme léger et bienveillant. Duroy sought in vain for some compliment to pay her, and not finding one, occupied himself with her daughter, filling her glass, holding her plate, and helping her. The child, graver than her mother, thanked him in a serious tone, and with a slight bow, saying, "You are very good, sir," and listened to her elders with an air of reflection. Duroy cherchait vainement un compliment à lui faire, et, ne trouvant rien, il s'occupait de sa fille, lui versant à boire, lui tenant les plats, la servant. L'enfant, plus grave que sa mère, remerciait avec sérieux, d'un petit salut de tête, prononçant « Vous êtes bien aimable, monsieur », et elle écoutait les grandes personnes avec un air de réflexion. The dinner was very good, and everyone was enraptured. Monsieur Walter ate like an ogre, hardly spoke, and glanced obliquely under his glasses at the dishes offered to him. Norbert de Varenne kept him company, and from time to time let drops of gravy fall on his shirt front. Le dîner était très bon, et chacun s'extasiait. Monsieur Walter mangeait comme un ogre, ne parlait presque pas, et considérait d'un regard oblique, glissé sous ses lunettes, les mets qu'on lui présentait. Norbert de Varenne lui tenait tête et laissait parfois tomber des gouttes de sauce sur son plastron de chemise. Forestier, silent and serious, watched everything, exchanging glances of intelligence with his wife, like confederates engaged together on a difficult task, which is going on swimmingly. Forestier, silencieux et grave, observait tout, échangeant avec sa femme des regards d'intelligence, comme des complices chargés ensemble d'une besogne difficile et qui marche à souhait. Faces grew red and voices rose, as from time to time the manservant murmured in the guest's ears, "Corton or Chateau La Rose." Duroy had found the Corton to his liking, and let his glass be filled every time. Les visages se coloraient, les voix s'élevaient. De temps en temps le domestique murmurait à l'oreille des convives, "Corton, Château La Rose." Duroy avait trouvé le Corton de son goût et laissait emplir son verre à chaque fois. A delicious liveliness stole over him, a warm cheerfulness, that mounted from the stomach to the head, flowed through his limbs, and penetrated him throughout. He felt himself wrapped in perfect comfort of life and thought, body and soul. Une gaieté délicieuse l'envahissait, une gaieté chaude qui lui montait du ventre à la tête, lui coulait dans les membres, le pénétrait tout entier. Il se sentait enveloppé d'un bien-être complet, d'un bien-être de vie et de pensée, de corps et d'âme. A longing to speak assailed him, to bring himself into notice, to be appreciated like these men, whose slightest words were relished. But the conversation, which had been going on unchecked, linking ideas one to another, jumping from one topic to another at a chance word, a mere trifle, and skimming over 1,000 matters, turned again on the great question put by Monsieur Morel in the chamber respecting the colonization of Algeria. Et une envie de parler lui vint, de se faire remarquer, d'être écouté, estimé comme ces hommes dont on savourait les moindres mots. Mais la causerie allait sans cesse, enchaînant les idées les unes aux autres, sautant d'un sujet à l'autre sur un mot, un rien, parcourant 1000 choses, revenant à la grosse question de la colonisation de l'Algérie posée par M. Morel à la Chambre. Monsieur Walter, between two courses, made a few jests, for his wit was skeptical and broad. Forestier recited his next day's leader. Jacques Rival insisted on a military government with land grants to all officers after 30 years of colonial service. Monsieur Walter, entre deux services, fit quelques plaisanteries, ayant un esprit sceptique et gros. Forestier raconta son article du lendemain. Jacques Rival réclama un gouvernement militaire avec des concessions de terre pour tous les officiers après 30 années de service colonial. By this plan, he said, you will create an energetic class of colonists, who will have already learned to love and understand the country, and will be acquainted with its language, and with all those grave local questions against which newcomers invariably run their heads. De cette façon, disait-il, vous créez une classe énergique de colons, ayant déjà l'expérience du pays, connaissant la langue et au courant de toutes ces graves questions locales auxquelles se heurtent fatalement les nouveaux venus.
Norbert de Varenne interrupted him with, "Yes, they will be acquainted with everything except agriculture. They will speak Arabic, but they will be ignorant how beetroot is planted out and wheat sown. They will be good at fencing, but very shaky as regards manures. On the contrary, this new land should be thrown entirely open to everyone. Intelligent men will achieve a position there. The others will go under. It is the social law." Norbert de Varenne l'interrompit. "Oui, ils connaîtront tout, excepté l'agriculture. Ils sauront l'arabe, mais ils ignoreront comment on plante les betteraves et comment on sème le blé. Ils seront forts en escrime et faibles sur les engrais. Au contraire, il faut ouvrir largement ce pays neuf à tout le monde. Les hommes intelligents s'y feront une place, les autres succomberont. C'est la loi sociale." A brief silence followed, and the listeners smiled at one another. Georges Duroy opened his mouth and said, feeling as much surprised at the sound of his own voice as if he had never heard himself speak, "What is most lacking there is good land. The really fertile estates cost as much as in France, and are bought up as investments by rich Parisians. The real colonists, the poor fellows who leave home for lack of bread, are forced into the desert, where nothing will grow for want of water." Un silence bref suivit, pendant que chacun souriait. Georges Duroy ouvrit la bouche et dit, surpris lui-même du son de sa voix, comme s'il ne se fût jamais entendu parler. "Ce qui manque le plus là-bas, c'est la bonne terre. Les terrains vraiment fertiles coûtent aussi cher qu'en France et sont achetés, comme placement de fonds, par de riches Parisiens. Les vrais colons, les pauvres, ceux qu'on déporte faute de pain, sont rejetés dans le désert, où il ne pousse rien par manque d'eau." Everyone looked at him, and he felt himself blushing. Monsieur Walter asked, "Do you know Algeria, sir?" George replied, "Yes, sir, I was there nearly 2 years and a half, and I was quartered in all 3 provinces." Tout le monde le regarda. Il se sentit rougir. Monsieur Walter demanda, "Vous connaissez l'Algérie, monsieur?" Georges répondit, "Oui, monsieur, j'y ai vécu 28 mois et j'ai séjourné dans les 3 provinces." Suddenly unmindful of the Morel question, Norbert de Varenne interrogated him respecting a detail of manners and customs of which he had been informed by an officer. It was with respect to the M'Zab, that strange little Arab republic sprung up in the midst of the Sahara, in the driest part of that burning region. Et brusquement, oubliant la question Morel, Norbert de Varenne l'interrogea sur un détail de mœurs qu'un officier lui avait conté. Il s'agissait du M'Zab, cette étrange petite république arabe qui a poussé au milieu du Sahara dans la partie la plus desséchée de cette région brûlante. Duroy had twice visited the M'Zab, and he narrated some of the customs of this singular country, where drops of water are valued as gold, where every inhabitant is bound to discharge all public duties, and where commercial honesty is carried further than among civilized nations. Duroy avait visité 2 fois le M'Zab, et il raconta les mœurs de cette contrée étrange où les gouttes d'eau valent l'or, où chaque habitant est tenu à tous les services publics, où la probité commerciale est poussée plus loin que chez les peuples civilisés. He spoke with a certain raciness excited by the wine and the desire to please, and told regimental yarns, incidents of Arab life and military adventure. He even hit on some telling phrases to depict these bare and yellow lands, eternally laid waste by the devouring fire of the sun. Il parla avec une certaine verve gaillarde qu'excitait le vin et le désir de plaire, et il conta des anecdotes de régiment, des épisodes de la vie arabe, des aventures de guerre. Il trouva même quelques mots colorés pour exprimer ces pays jaunes et nus, dévorés par le soleil dévorant. All the women had their eyes turned upon him, and Madame Walter said, in her deliberate tones, "You could make a charming series of articles out of your recollections." Toutes les femmes avaient les yeux fixés sur lui. Madame Walter dit de sa voix lente, "Vous pourriez faire une charmante série d'articles avec vos souvenirs." Then Walter looked at the young fellow over the glasses of his spectacles, as was his custom when he wanted to see anyone's face distinctly. He looked at the dishes underneath them. Alors Walter considéra le jeune homme par-dessus le verre de ses lunettes, comme il faisait toujours pour bien voir les visages. Il regardait les plats par-dessous. Forestier seized the opportunity. "My dear sir, I had already spoken to you about Monsieur Georges Duroy, asking you to let me have him for my assistant in gleaning political topics. Since Marimbot left us, I have no one to send in quest of urgent and confidential information, and the paper suffers from it.
Forestier saisit l'occasion. Mon cher patron, je vous ai déjà parlé de M. Georges Duroy en vous demandant de me l'adjoindre pour les informations politiques. Depuis le départ de Marambeau, je n'ai personne pour aller aux renseignements urgents et confidentiels et le service en souffre. Daddy Walter became serious and pushed his spectacles upon his forehead, in order to look Duroy well in the face. Then he said, "It is true that Monsieur Duroy has evidently an original turn of thought. If he will come and have a chat with us tomorrow at 3 o'clock, we will settle the matter." Le père Walter devint sérieux et releva ses lunettes sur son front pour regarder Duroy bien en face. Puis il dit, "C'est vrai que Monsieur Duroy a une tournure d'esprit originale. S'il veut bien venir causer avec nous demain vers 3 heures, nous arrangerons cette affaire." Then, after a short silence, turning right round toward George, he added, "But write us a little fancy series of articles on Algeria at once. Relate your experiences, and mix up the colonization question with them, as you did just now. They are facts, genuine facts, and I am sure they will greatly please our readers. But be quick. I must have the first article tomorrow or the day after, while the subject is being discussed in the chamber, in order to catch the public." Puis, après un court silence, se tournant tout à fait vers Georges, il ajouta, "Mais faites-nous donc tout de suite une petite série fantaisiste sur l'Algérie. Racontez vos souvenirs et mêlez-y la question de la colonisation comme tout à l'heure. C'est d'actualité, de l'actualité chaude, et je suis sûr que cela plaira beaucoup à nos lecteurs. Mais dépêchez-vous. Il me faut le premier article demain ou après-demain, pendant que la question est discutée à la Chambre, pour accrocher le public." Madame Walter added, with that serious grace which characterized everything she did, and which lent an air of favor to her words, "And you have a charming title, Recollections of a Chasseur de Fric. Is it not so, Monsieur Norbert?" Madame Walter ajouta, avec cette grâce sérieuse qu'elle mettait à tout et qui donnait une faveur à ses paroles, "Et vous avez un titre charmant, Souvenir d'un chasseur d'Afrique, n'est-ce pas, Monsieur Norbert?" The old poet, who had worn renown late in life, feared and hated newcomers. He replied dryly, "Yes, excellent, provided that the keynote be followed, for that is the great difficulty. The exact note, what in music is called the pitch." Le vieux poète, qui avait eu la gloire tard, redoutait et haïssait les nouveaux venus. Il répondit d'un ton sec, "Oui, excellent, à condition de suivre le ton, car c'est là toute la difficulté. Le ton juste, ce qu'on appelle en musique le diapason." Madame Forestier cast on Duroy a smiling and protective glance, the glance of a connoisseur, which seemed to say, "Yes, you will get on." Madame de Morel had turned towards him several times, and the diamond in her ear quivered incessantly, as though the drop of water was about to fall. Madame Forestier jetait à Duroy un regard souriant et protecteur, un vrai regard de connaisseur qui semblait dire, "Toi, tu arriveras." Madame de Marelle s'était tournée vers lui plusieurs fois, et le diamant de son oreille tremblait. C'est comme si la goutte d'eau allait tomber. The little girl remained quiet and serious, her head bent over her plate. But the servant passed round the table, filling the blue glasses with Johannesburg, and Forestier proposed a toast, drinking with a bow to Monsieur Walter. Prosperity to the vie française. La fillette demeurait tranquille et sérieuse, la tête baissée sur son assiette. Mais le domestique faisait le tour de la table, versant dans les verres bleus du Johannisberg, et Forestier porta un toast en saluant Monsieur Walter, à la prospérité de la vie française. Everyone bowed towards the proprietor, who smiled, and Duroy, intoxicated with success, emptied his glass at a draught. He would have emptied a whole barrel after the same fashion. It seemed to him that he could have eaten a bullock or strangled a lion. Tout le monde salua en se tournant vers le patron qui souriait, et Duroy, grisé de triomphe, vida son verre d'un trait. Il aurait vidé de même un tonneau, il lui semblait qu'il aurait mangé un bœuf ou étranglé un lion. He felt a superhuman strength in his limbs, unconquerable resolution, and unbounded hope in his mind. He was now at home among these people. He had just taken his position, won his place. His glance rested on their faces with a new-born assurance, and he ventured for the first time to address his neighbor. Il sentait en ses membres une force surhumaine, dans son esprit une résolution invincible et un espoir infini. Il était chez lui maintenant au milieu de ces gens, il venait de prendre sa position, de conquérir sa place. Son regard se posait sur les visages avec une assurance nouvelle et il osa, pour la première fois,
adressait la parole à sa voisine. You have the prettiest earrings I have ever seen, madam. She turned towards him with a smile. It was an idea of my own to have the diamonds hung like that, just at the end of a thread. They really look like dewdrops, do they not? Vous avez là, madame, les plus jolies boucles d'oreilles que j'ai jamais vues. Elle se tourna vers lui en souriant. C'est une idée à moi de les faire porter ainsi au bout d'un fil. On dirait vraiment de la rosée, n'est-ce pas? He murmured, ashamed of his own daring, and afraid of making a fool of himself. It is charming, but the ear, too, helps to set it off. She thanked him with a look, one of those woman's looks that go straight to the heart. Il murmura, confus de son audace et craignant d'avoir dit une sottise, c'est charmant. Mais l'oreille aussi fait valoir la chose. Elle le remercia d'un de ces regards de femme qui vont droit au cœur. And as he turned his head, he again met Madame Forestier's eye always kindly, but now he thought sparkling with a livelier mirth, an archness, an encouragement. Et comme il tournait la tête, il rencontra encore les yeux de Madame Forestier, toujours bienveillants, mais il crut y voir une gaieté plus vive, une malice, un encouragement. All the men were now talking at once with gesticulations and raised voices. They were discussing the great project of the Metropolitan Railway. The subject was not exhausted till dessert was finished, everyone having a deal to say about the slowness of the methods of communication in Paris, the inconvenience of the tramway, the delays of omnibus traveling, and the rudeness of cabmen. Tous les hommes maintenant parlaient en même temps, avec des gestes et des éclats de voix. Ils discutaient le grand projet de métropolitain. Le sujet ne fut pas épuisé quand on eut fini de prendre le dessert, chacun ayant beaucoup à dire sur la lenteur des communications dans Paris, les inconvénients des tramways, les ennuis de l'omnibus et la grossièreté des cochers de fiacre. Then they left the dining room to take coffee. Duroy, in jest, offered his arm to the little girl. She gravely thanked him, and rose on tiptoe in order to rest her hand on it. Puis on quitta la salle à manger pour prendre le café. Duroy offrit galamment son bras à la fillette. Elle l'en remercia gravement et se dressa sur la pointe des pieds pour y poser sa main. On returning to the drawing room, he again experienced the sensation of entering a greenhouse. In each of the four corners of the room tall palms unfolded their elegantly shaped leaves, rising to the ceiling, and their spreading fountain-wise. En rentrant au salon, il eut de nouveau la sensation d'entrer dans une serre. De grands palmiers ouvraient leurs feuilles élégantes dans les quatre coins de la pièce, montaient jusqu'au plafond, puis s'étalaient en panache. On each side of the fireplace were India rubber plants like round columns, with their dark green leaves tapering one above the other, and on the piano two unknown shrubs covered with flowers, those of one all crimson and those of the other all white, had the appearance of artificial plants, looking too beautiful to be real. Des deux côtés de la cheminée, des caoutchoucs, ronds comme des colonnes, étalageaient leurs feuilles d'un vert sombre, et sur le piano deux arbustes inconnus, couverts de fleurs, l'un tout rouge et l'autre tout blanc, avaient l'air de plantes factices, invraisemblables à force d'être beaux. The air was cool, and laden with a soft, vague perfume that could scarcely be defined. The young fellow, now more himself, considered the room more attentively. It was not large. Nothing attracted attention, with the exception of the shrubs. No bright color struck one, but one felt at one's ease in it. One felt soothed and refreshed, and, as it were, caressed by one's surroundings. L'air était frais, imprégné d'un parfum doux et vague qu'on aurait pu définir. Le jeune homme, plus maître de lui, examina la demeure. Elle n'était point vaste, rien n'attirait l'œil que les plantes, aucune couleur vive ne choquait. On s'y sentait à l'aise, on y respirait du repos, de la tranquillité. On s'y sentait caressé par quelque chose de doux, comme une tendresse de mûre. The walls were covered with an old-fashioned stuff of faded violet, spotted with little flowers in yellow silk about the size of flies. Hangings of grayish blue cloth, embroidered here and there with crimson poppies, draped they. Doorways, and the chairs of all shapes and sizes, scattered about the room, lounging chairs, easy chairs, ottomans, and stools, were upholstered in Louise C's silk or Utrecht velvet, with a crimson pattern on a cream-colored ground. Les murs étaient tendus d'une étoffe ancienne, violet fané, criblée de petites fleurs de soie jaune, grosses comme des mouches. Des portières en drap gris-bleu, brodées de coquelicots rouges, fermaient les portes, et les sièges, de formes et de grandeurs diverses, chaises longues, fauteuils énormes ou mignons,
pouf et tabouret, était couvert de soie Louis XVI ou de velours d'Utrecht à ramage crème sur fond carmé. Do you take coffee, Monsieur Duroy? And Madame Forestier held out a cup towards him with that smile which never left her lips. Thank you, madam. He took the cup, and as he bent forward to take a lump of sugar from the sugar basin carried by the little girl, Madame Forestier said to him in a low voice, "Pay attention to Madame Walter. Vous prenez du café, Monsieur Duroy?" Et Madame Forestier lui tendait une tasse avec ce sourire qui ne quittait point ses lèvres. Merci, madame. Il prit la tasse, et comme il se penchait pour prendre le sucre dans le sucrier que portait la fillette, la maîtresse de maison lui dit tout bas, "Faites donc votre cour à Madame Walter." Then she drew back before he had time to answer a word. He first drank off his coffee, which he was afraid of dropping onto the carpet. Then, his mind more at ease, he sought for some excuse to approach the wife of his new governor, and begin a conversation. Puis elle s'éloigna avant qu'il eût pu répondre. Il but d'abord son café qu'il craignait de répandre sur le tapis. Puis, l'esprit plus libre, il chercha un moyen d'aborder la femme de son nouveau directeur et d'entamer une causerie. All at once he noticed that she was holding an empty cup in her hand, and as she was at some distance from a table, did not know where to put it. He darted forward with, "Allow me, madam." "Thank you, sir." He took away the cup and then returned. Tout à coup il s'aperçut qu'elle tenait à la main une tasse vide, et comme elle se trouvait loin d'une table, elle ne savait où la poser. Il s'élança. "Permettez, madame." "Merci, monsieur." Il emporta la tasse, puis revint. "If you knew, madam," he began, "the happy hours the Vie Française helped me to pass when I was away in the desert. It is really the only paper that is readable out of France, for it is more literary, wittier, and less monotonous than the others. There is something of everything in it. Si vous saviez, madame, comment Satire, les heures agréables que m'a fait passer la vie française quand j'étais là-bas dans le désert. C'est vraiment le seul journal qu'on puisse lire hors de France, car il est plus littéraire, plus spirituel et moins monotone que tous les autres. On trouve de tout là-dedans." She smiled with amiable indifference and answered seriously, "Monsieur Walter has had a great deal of trouble to create a type of newspaper supplying the want of the day." And they began to chat. Elle sourit avec une indifférence aimable et répondit gravement, "Monsieur Walter a eu beaucoup de peine à créer ce type de journal qui répondait à un besoin nouveau." Et ils se mirent à causer. He had an easy flow of commonplace conversation, a charm in his voice and look, and an irresistible seductiveness about his mustache. It curled coquettishly about his lips, reddish-brown, with a paler tint about the ends. Il avait la parole facile et banale, du charme dans la voix et le regard, et une grâce irrésistible dans la moustache. Elle se frisait coquettement sur sa lèvre, rousse avec des tons plus pâles aux pointes. They chatted about Paris, its suburbs, the banks of the Seine, watering places, summer amusements, all the current topics on which one can prate to infinity without wearying oneself. Then, as Monsieur Norbert de Varenne approached with a liqueur glass in his hand, Duroy discreetly withdrew. Ils causèrent de Paris, des environs, des bords de Seine, des villes d'eau, des plaisirs d'été, de toutes les choses courantes sur lesquelles on peut discourir indéfiniment sans se fatiguer l'esprit. Puis, comme Monsieur Norbert de Varenne s'approchait, un verre de liqueur à la main, Duroy s'éloigna par discrétion. Madame de Morel, who had been speaking with Madame Forestier, summoned him. "Well, sir," she said abruptly, "so you want to try your hand at journalism?" He spoke vaguely of his prospects, and there recommenced with her the conversation he had just had with Madame Walter, but as he was now a better master of his subject, he showed his superiority in it, repeating as his own the things he had just heard. Madame de Marelle, qui causait avec Madame Forestier, l'appela. "Eh bien, monsieur," dit-elle brusquement, "vous voulez donc tenter du journalisme?" Il parla vaguement de ses espérances, et il recommença avec elle la conversation qu'il venait d'avoir avec Madame Walter, mais comme il possédait maintenant mieux son sujet, il se montra supérieur, répétant comme siennes les choses qu'il venait d'entendre. And he continually looked his companion in the eyes, as though to give deep meaning to what he was saying. She, in her turn, related anecdotes with the easy flow of spirits of a woman who knows she is witty, and is always seeking to appear so, and becoming familiar. She laid her hand from time to time on his arm, and lowered her voice to make trifling remarks, which thus assumed a character of intimacy.
et il regardait sans cesse dans les yeux sa compagne, comme pour donner un sens profond à ce qu'il disait. Elle lui raconta à son tour des anecdotes, avec cette facilité de parole qu'ont les femmes qui se savent spirituelles et qui cherchent toujours à l'être, et, devenant familière, elle posa par moments la main sur son bras et baissa la voix pour dire des riens qui prenaient ainsi un caractère d'intimité. He was inwardly excited by her contact. He would have liked to have shown his devotion for her on the spot, to have defended her, shown her what he was worth, and his delay in his replies to her showed the preoccupation of his mind. Il s'échauffait au contact de cette femme. Il aurait voulu tout de suite se dévouer pour elle, la défendre, montrer ce qu'il valait. Et ses réponses tardaient parfois, tant sa pensée poursuivait des projets irréalisables. But suddenly, without any reason, Madame de Morel called, "Laurine," and the little girl came. "Sit down here, child. You will catch cold near the window." Duroy was seized with a wild longing to kiss the child. It was as though some part of the kiss would reach the mother. Mais tout à coup, sans aucune raison, Madame de Marelle appela, "Laurine," et la fillette s'approcha. "Assieds-toi là, mon enfant, tu vas prendre froid près de la fenêtre." Et Duroy fut saisi d'une envie subite d'embrasser l'enfant, comme si quelque chose du baiser eût dû rejaillir sur la mère. He asked in a gallant, and at the same time fatherly tone, "Will you allow me to kiss you, mademoiselle?" The child looked up at him in surprise. "Answer, my dear," said Madame de Morel laughingly. "Yes, sir, this time, but it will not do always." Il demanda d'un ton galant et paternel, "Voulez-vous me permettre de vous embrasser, mademoiselle?" L'enfant leva les yeux, surprise. Madame de Marelle dit en riant, "Réponds donc, ma chérie. Aujourd'hui oui, monsieur, mais pas tous les jours." Duroy, sitting down, lifted Laurine onto his knees and brushed the fine curly hair above her forehead with his lips. Her mother was surprised. "What? She has not run away. It is astounding. Usually, she will only let ladies kiss her. You are irrésistible, Monsieur Duroy." Duroy, s'asseyant, prit Laurine sur ses genoux et baisa les cheveux fins et frisés de son front. La mère fut surprise. Tiens, c'est extraordinaire comme elle se laisse faire. D'ordinaire, elle ne permet qu'aux dames de l'embrasser. Vous êtes irrésistible, Monsieur Duroy. He blushed without answering, and gently jogged the little girl on his knee. Madame Forestier drew near and exclaimed with astonishment, "What? Laurine tamed! What a miracle!" Jacques Rival also came up, cigar in mouth, and Duroy rose to take leave, afraid of spoiling, by some unlucky remark, the work done, his task of conquest begun. Il rougit, sans répondre, et fit sauter doucement l'enfant sur son genou. Madame Forestier s'approcha et s'écria, stupéfaite, "Mais c'est prodigieux!" Laurine. Apprivoisé. Quel miracle! Jacques Rival s'approcha aussi, le cigare à la bouche. Et Duroy se leva pour partir, saisi par la peur de gâter, par quelque maladresse, son œuvre commencée. He bowed, softly pressed the little outstretched hands of the women, and then heartily shook those of the men. He noted that the hand of Jacques Rival, warm and dry, answered cordially to his grip. That of Norbert de Varenne, damp and cold, slipped through his fingers. That of Daddy Walter, cold and flabby, was without expression or energy, and that of Forestier was plump and moist. Il salua, serra doucement les petites mains tendues des femmes, puis les mains des hommes avec une énergie cordiale. Celle de Jacques Rival, chaude et sèche, répondit à son étreinte. Celle de Norbert de Varenne, humide et froide, glissa dans la sienne sans y rien laisser. Celle du père Walter, froide et molle, était sans expression comme sa personne. Celle de Forestier était grasse et tiède. His friend said to him in a low tone, "Tomorrow, at 3 o'clock, do not forget." "Oh, no, don't be afraid of that." When he found himself once more on the stairs, he felt a longing to run down them. So great was his joy, and he darted forward, going down 2 steps at a time. But suddenly he caught sight in a large mirror on the second-floor landing of a gentleman in a hurry, who was advancing briskly to meet him, and he stopped short, ashamed, as if he had been caught tripping. Son ami lui dit tout bas, "Demain, 3 heures, n'oubliez pas. Oh, non, n'ayez crainte." Quand il se retrouva sur l'escalier, il eut envie de descendre en courant, tant sa joie était véhémente, et il dévala les marches 2 par 2. Mais soudain il aperçut dans la grande glace du second étage un monsieur pressé qui courait, et il s'arrêta net, honteux comme s'il venait de commettre une faute.
Then he looked at himself in the glass for some time, astonished at being really such a handsome fellow, smiled complacently, and taking leave of his reflection, bowed low to it as one bows to a personage of importance. Puis il se regarda longtemps dans cette glace, émerveillé d'être vraiment si beau garçon, et il se sourit avec complaisance, et prenant congé de son image, il la salua très bas, ainsi qu'on salue les grands personnages. When Georges Duroy found himself in the street, he hesitated as to what he should do. He wanted to run, to dream, to walk about thinking of the future, as he breathed the soft night air, but the thought of the series of articles asked for by Daddy Walter haunted him, and he decided to go home at once, and set to work. Quand Georges Duroy se trouva dans la rue, il hésita sur ce qu'il allait faire. Il avait envie de courir, de rêver, de marcher en songeant à l'avenir dans la douceur de l'air du soir, mais la pensée de la série d'articles demandés par le père Walter le harcelait, et il se dirigea vers son domicile tout de suite pour se mettre à l'œuvre. He walked along quickly, reached the outer boulevards, and followed their line as far as the Rue Boursault, where he dwelt. The house, 6 stories high, was inhabited by a score of small households, tradespeople, or workmen, and he experienced a sickening sensation of disgust, a longing to leave the place and live like well-to-do people in a clean dwelling, as he ascended the stairs, lighting himself with wax matches on his way up the dirty steps, littered with bits of paper, cigarette ends, and scraps of kitchen refuse. Il marcha rapidement, gagna les boulevards extérieurs et les suivit jusqu'à la rue Boursault où il demeurait. La maison, haute de 6 étages, était habitée par 20 petits ménages, ouvriers et employés, et il éprouva, en montant l'escalier, en s'éclairant avec des allumettes-bougies, une essiurante sensation de dégoût, un désir de sortir de là, d'habiter comme les gens riches, en des demeures propres, aux marches nettes. Une odeur fade de nourriture, de fausse d'aisance et d'humanité emplissait ce logis du haut en bas. A stagnant stench of cooking, cesspools, and humanity, a close smell of dirt and old walls, which no rush of air could have driven out of the building, filled it from top to bottom. Cette odeur fade et moisie qu'aucun courant d'air n'aurait pu chasser demeurait dans toute la demeure, dont elle semblait l'âme malpropre. The young fellow's room, on the 5th floor, looked into a kind of abyss, the huge cutting of the Western Railway, just above the outlet by the tunnel of the Batignolles station. Duroy opened his window, and leaned against the rusty iron crossbar. La chambre du jeune homme, au 5e étage, donnait sur le vaste fossé de chemin de fer de l'Ouest, juste au-dessus de la sortie du tunnel, près de la gare des Batignolles. Duroy ouvrit sa fenêtre et s'accouda sur la barre de fer rouillé. Below him, at the bottom of the dark hole, 3 motionless red lights resembled the eyes of huge wild animals, and further on a glimpse could be caught of others, and others again still further. Every moment whistles, prolonged or brief, pierced the silence of the night, some near at hand, others scarcely discernible, coming from a distance, from the direction of Asnières. Au fond du trou noir, 3 signaux rouges immobiles avaient l'air de gros yeux de bête, et plus loin on en voyait d'autres, et d'autres encore, plus loin. À chaque instant, des coups de sifflet, prolongés ou brefs, perçaient le silence de la nuit, les uns proches, les autres à peine perceptibles, venus de loin, du côté d'Asnières. Their modulations were akin to those of the human voice. One of them came nearer and nearer, with its plaintive appeal growing louder and louder every moment, and soon a big yellow light appeared advancing with a loud noise, and Duroy watched a string of railway carriages swallowed up by the tunnel. Ils avaient des modulations comme la voix humaine. Un d'eux se rapprochait, grandissant sans cesse, et bientôt une grosse lumière jaune apparut courant avec un grand bruit. Et Duroy vit passer une longue guirlande de wagons qui s'engouffra sous le tunnel. Then he said to himself, "Come, let's go to work." He placed his light upon the table, but at the moment of commencing, he found that he had only a quire of letter paper in the place. Alors il se dit, "Allons, au travail." Il posa sa lumière sur la table, mais haut. Moment de se mettre à écrire, il s'aperçut qu'il n'avait chez lui qu'un cahier de papier à lettres. More the pity. But he would make use of it by opening out each sheet to its full extent. He dipped his pen in ink and wrote at the head of the page, in his best hand, Recollections of a chasseur de fric. Tant pis, il l'utiliserait en ouvrant entièrement les feuilles. Il trempa sa plume dans l'encre et écrivit en tête de la page, de sa plus belle écriture, Souvenir d'un chasseur d'Afrique.
Then he tried to frame the opening sentence. He remained with his head on his hands, and his eyes fixed on the white sheet spread out before him. What should he say? He could no longer recall anything of what he had been relating a little while back, not an anecdote, not a fact, nothing. Puis il chercha le commencement. Il demeura le front dans sa main, les yeux fixés sur la feuille blanche étalée devant lui. Que dirait-il? Il ne trouvait plus rien maintenant de ce qu'il avait raconté tout à l'heure, pas une anecdote, pas un fait, rien. All at once the thought struck him. I must begin with my departure. And he wrote. It was in 1874, about the middle of May, when France, in her exhaustion, was reposing after the catastrophe of the terrible year. Tout à coup il pensa, il faut que je commence par mon départ. Et il écrivit, c'était en 1874, vers le milieu de mai, quand la France épuisée se reposait après la catastrophe de l'année terrible. He stopped short, not knowing how to lead up to what should follow, his embarkation, his voyage, his first impressions. After 10 minutes' reflection, he resolved to put off the introductory slip till tomorrow, and to set to work at once to describe Algiers. Il s'arrêta net, ne sachant comment amener ce qui devait suivre, son embarquement, son voyage, ses premières impressions. Après 10 minutes de réflexion, il se décida à remettre au lendemain la page d'introduction, et à faire tout de suite la description d'Alger. And he traced on his paper the words, Algiers is a white city, without being able to state anything further. He recalled in his mind the pretty white city flowing down in a cascade of flat-roofed dwellings from the summit of its hills to the sea, but he could no longer find a word to express what he had seen and felt. Et il écrivit, Alger est une ville blanche, sans parvenir à formuler une phrase de plus. Il revoyait la jolie cité claire dévalant de sa montagne dans la mer, en cascade de maisons blanches, mais il ne trouvait plus un mot pour exprimer ce qu'il avait vu, ce qu'il avait senti. After a violent effort, he added, It is partly inhabited by Arabs. Then he threw down his pen and rose from his chair. Après un effort violent, il ajouta, Elle est en partie habitée par des Arabes. Puis il jeta sa plume et se leva. On his little iron bedstead, hollowed in the center by the pressure of his body, he saw his everyday garments cast down there, empty, worn, limp, ugly as the clothing at the morgue. On a straw-bottomed chair his tall hat, his only one, brim uppermost, seemed to be awaiting an alms. Sur son petit lit de fer, il aperçut ses habits de tous les jours jetés là, vides, fatigués, flasques, vilains comme des hardes de la morgue. Sur une chaise de paille, son haut de forme, son seul haut de forme, le fond en l'air, semblait attendre une aumône. The wallpaper, gray with blue bouquets, showed as many stains as flowers, old suspicious-looking stains, the origin of which could not be defined, crushed insects or drops of oil, fingertips smeared with pomatum or soapy water scattered while washing. Les murs couverts d'un papier gris à fleurs bleues montraient autant de taches que de fleurs, des taches anciennes, suspectes, dont on aurait pu dire la nature, mouches ou gouttes d'huile, bouts de doigts graissés ou écume de la cuvette projetée pendant les ablutions. It smacked of shabby, genteel poverty, the poverty of a Paris lodging-house. Anger rose within him at the wretchedness of his mode of living. He said to himself that he must get out of it at once, that he must finish with this irksome existence the very next day. Cela sentait la misère honteuse, la misère en redingote. Une colère lui vint contre la pauvreté de sa vie. Il se dit qu'il fallait sortir de là, tout de suite, qu'il fallait en finir dès le lendemain avec cette existence misérable. A frantic desire of working having suddenly seized on him again, he sat down once more at the table, and began anew to seek for phrases to describe the strange and charming physiognomy of Algiers, that anteroom of vast and mysterious Africa, the Africa of wandering Arabs and unknown tribes of Negroes, that unexplored Africa of which we are sometimes shown in public gardens, the improbable-looking animals seemingly made to figure in fairy tales, the ostriches, those exaggerated fowls, the gazelles, those divine goats, the surprising and grotesque giraffes, the grave-looking camels, the monstrous hippopotami, the shapeless rhinoceri, and the gorillas, those frightful-looking brothers of mankind.
Une envie furieuse de travail l'ayant ressaisi soudain, il se rassit devant sa table et recommença à chercher des phrases pour raconter la physionomie originale et charmante d'Alger, cette antichambre de l'Afrique mystérieuse et profonde, l'Afrique des Arabes vagabondeurs et des nègres inconnus, l'Afrique inexplorée dont on nous montre parfois, dans les jardins publics, les bêtes étranges qui semblent faites pour des contes de fées, les autruches, ces poules exagérées, les gazelles, ces chèvres divines, les girafes surprenantes et grotesques, les chameaux graves, les hippopotames monstrueux, les rhinocéros difformes, et les gorilles, ces frères effrayants de l'homme. He vaguely felt ideas occurring to him. He might perhaps have uttered them, but he could not put them into writing. And his impotence exasperated him. He got up again, his hands damp with perspiration, and his temples throbbing. Il sentait confusément des idées qui lui venaient. Il les aurait peut-être dites, mais il ne pouvait les écrire. Et son impuissance l'exaspérait, il se releva, les mains humides de sueur et le sang battant aux tempes. His eyes falling on his washing bill, brought up that evening by the concierge, he was suddenly seized with wild despair. All his joy vanishing in a twinkling, with his confidence in himself and his faith in the future. It was all up. He could not do anything. He would never be anybody. He felt played out, incapable, good for nothing, damned. Ses yeux étant tombés sur sa note de blanchissage, apportée le soir même par la concierge, il fut saisi brusquement d'un désespoir affolé. Toute sa joie tombant d'un coup, avec sa confiance en lui et sa foi dans l'avenir. C'était fini, il ne pouvait rien faire, il ne serait jamais rien, il se sentait vide, incapable, inutile, condamné. And he went and leaned out of the window again, just as a train issued from the tunnel, with a loud and violent noise. It was going away, afar off, across the fields and plains toward the sea. And the recollection of his parents stirred in Duroy's breast. Et il retourna s'accouder à la fenêtre, juste au moment où un train sortait du tunnel avec un bruit subit et violent. Il s'en allait, là-bas, à travers les champs et les plaines, vers la mer. Et le souvenir de ses parents entra dans le cœur de Duroy. It would pass near them, that train, within a few leagues of their house. He saw it again, the little house at the entrance to the village of Canteleu, on the summit of the slope overlooking Rouen and the immense valley of the Seine. Il allait passer près d'eux, ce convoi, à quelques lieues de leur maison. Il la revoyait, la petite maison à l'entrée du bourg de Canteleu, au sommet de la côte qui dominait Rouen et l'immense vallée de la Seine. His father and mother kept a little inn, a place where the tradesfolk of the suburbs of Rouen came out to lunch on Sunday at the sign of the Bellevue. They had wanted to make a gentleman of their son, and had sent him to college. Son père et sa mère tenaient un petit cabaret, une guinguette où les bourgeois des faubourgs venaient déjeuner le dimanche, à la Bellevue. Ils avaient voulu faire de leur fils un monsieur et l'avaient mis au collège. Having finished his studies and been plowed for his bachelor's degree, he had entered on his military service with the intention of becoming an officer, a colonel, a general. But, disgusted with military life long before the completion of his 5 years' term of service, he had dreamed of making a fortune at Paris. Ses études finies et son baccalauréat manqué, il était parti au régiment avec l'intention de devenir officier, colonel, général. Mais, dégoûté de la vie militaire avant même d'avoir fini son volontariat, il avait rêvé de faire fortune à Paris. He came there at the expiration of his term of service, despite the entreaties of his father and mother, whose visions, having evaporated, wanted now to have him at home with them. In his turn he hoped to achieve a future. He foresaw a triumph by means as yet vaguely defined in his mind, but which he felt sure he could scheme out and further. Il y était venu au terme de son engagement, malgré les supplications du père et de la mère, qui, leurs rêves évanouis, voulaient maintenant le garder avec eux. À son tour, il espérait un avenir, il entrevoyait des triomphes par des moyens encore vagues dans son esprit, mais qu'il se sentait sûr de découvrir et d'aider. He had had some successful love affairs in the regiment, some easy conquests, and even some adventures in a better class of society, having seduced a tax collector's daughter, who wanted to leave her home for his sake, and a lawyer's wife, who had tried to drown herself in despair at being abandoned. Il avait eu au régiment quelques succès de femmes, quelques bonnes fortunes faciles et même une aventure dans un monde plus élevé, ayant séduit la fille d'un percepteur qui voulait tout quitter pour le suivre, et la femme d'un avoué qui avait tenté de se noyer par désespoir d'être abandonné. His comrades used to say of him,
He is a sharp fellow, a deep one to get out of a scrape, a chap who knows which side his bread is buttered, and he had promised himself to act up to this character. Ses camarades disaient de lui, c'est un malin, c'est un roublard, c'est un débrouillard, et il s'était promis d'être effectivement un malin, un roublard et un débrouillard. His conscience, Norman by birth, worn by the daily dealings of garrison life, rendered elastic by the examples of pillaging in Africa, illicit commissions, shaky dodges, spurred, too, by the notions of honor current in the army, military bravados, patriotic sentiments, the fine-sounding tales current among sub-officers, and the vain glory of the profession of arms, had become a kind of box of tricks in which something of everything was to be found. Sa conscience native de paysan normand, obscurcie par la pratique quotidienne de la vie de garnison, élargie par les exemples de maraudes en Afrique, de bénéfices illicites, de commissions douteuses, émoustillée aussi par les idées d'honneur qui ont cours dans l'armée, par les fanfaronnades militaires, les sentiments patriotiques, les magnanimités légendaires qu'on se raconte entre soudards et la gloire du sabre, était devenue une espèce de boîte à triple fond où l'on trouvait de tout. But the wish to succeed reigned sovereign in it. He had, without noticing it, began to dream again, as he did every evening. He pictured to himself some splendid love adventure, which should bring about all at once the realization of his hopes. He married the daughter of some banker or nobleman met with in the street, and captivated at the first glance. Mais le désir de réussir dominait tout. Il s'était remis, sans s'en apercevoir, à rêver comme il faisait chaque soir. Il imaginait une aventure d'amour magnifique qui l'amenait, d'un coup, à la réalisation de ses espérances. Il épousait la fille d'un banquier ou d'un grand seigneur rencontré dans la rue et conquise à première vue. The shrill whistle of a locomotive which, issuing from the tunnel like a big rabbit bolting out of its hole, and tearing at full speed along the rails toward the machine shed where it was, to take its rest, awoke him from his dream. Le sifflement strident d'une locomotive qui, sortant du tunnel comme un gros lapin qui sort de son terrier, et courant à toute vapeur sur les rails vers la remise où elle allait dormir, l'éveilla de son songe. Then, repossessed by the vague and joyful hope which ever haunted his mind, he wafted a kiss into the night, a kiss of love addressed to the vision of the woman he was awaiting, a kiss of desire addressed to the fortune he coveted. Then he closed his window and began to undress, murmuring. Alors, ressaisi par l'espoir confus et joyeux qui berçait toujours son cœur, il envoya un baiser dans la nuit, un baiser d'amour vers l'image de la femme attendue, un baiser de désir vers la fortune convoitée. Puis il ferma sa fenêtre et commença à se dévêtir en murmurant. I shall feel in a better mood for it tomorrow. My thoughts are not clear tonight. Perhaps, too, I have had just a little too much to drink. One can't work well under those circumstances. J'aurai l'esprit mieux disposé demain. Je ne pense pas clair ce soir. Peut-être aussi que j'ai un peu trop bu. On ne peut pas bien travailler dans ces conditions-là. He got into bed, blew out his light, and went off to sleep almost immediately. He awoke early, as one awakes on mornings of hope and trouble, and jumping out of bed, opened his window to drink a cup of fresh air, as he phrased it. Il se coucha, souffla sa lumière, et s'endormit presque aussitôt. Il s'éveilla de bonne heure, comme on s'éveille aux jours d'espérance et de soucis, et sautant du lit, il ouvrit sa fenêtre pour boire une tasse d'air frais, selon son expression. The houses of the Rue de Rome opposite, on the other side of the broad railway cutting, glittering in the rays of the rising sun, seemed to be painted with white light. Afar off on the right a glimpse was caught of the slopes of Argenteuil, the hills of Senoise, and the windmills of Orgemont through a light bluish mist, like a floating and transparent veil cast onto the horizon. Les maisons de la rue de Rome, en face, de l'autre côté du large fossé du chemin de fer, brillaient dans la clarté du soleil levant, semblaient peintes avec de la lumière blanche. Là-bas, sur la droite, on apercevait les coteaux d'Argenteuil, les collines de Sannois et les moulins d'Orgemont à travers une. Brume légère et bleuâtre, pareille à un voile flottant et transparent jeté sur l'horizon. Duroy remained for some minutes, gazing at the distant countryside, and he murmured, "It would be devilish nice out there a day like this." Then he bethought himself that he must set to work, and that at once, and also send his concierge's lad, at a cost of 10 sous, to the office to say that he was ill.
Duroy demeura quelques minutes à regarder la campagne lointaine, et il murmura « Il ferait bougrement beau là-bas un jour comme ça », puis il songea qu'il fallait travailler, et tout de suite, et envoyer aussi, moyennant 10 sous, le fils de sa concierge dire au bureau qu'il était malade. He sat down at his table, dipped his pen in the ink, leaned his forehead on his hand, and sought for ideas. All in vain, nothing came. He was not discouraged, however. He thought, bah, I am not accustomed to it. It is a trade to be learned like all other trades. I must have some help the first time. I will go and find Forestier, who will give me a start for my article in 10 minutes. Il s'assit devant sa table, trempa sa plume dans l'encre, prit son front dans sa main et chercha des idées. Ce fut en vain, rien ne venait. Il ne se découragea point cependant. Il pensa, bah, je ne suis pas habitué. C'est un métier à apprendre comme tous les métiers. Il faut qu'on m'aide les premières fois. J'irai trouver Forestier, qui me donnera un élan pour mon article en 10 minutes. And he dressed himself. When he got into the street, he came to the conclusion that it was still too early to present himself at the residence of his friend, who must be a late sleeper. He therefore walked slowly along beneath the trees of the outer boulevards. Et il s'habilla. Quand il fut dans la rue, il jugea qu'il était encore trop tôt pour se présenter chez son ami, qui devait faire la grasse matinée, et il se mit à marcher lentement sous les arbres des boulevards extérieurs. It was not yet 9 o'clock when he reached the Parc Monceau, fresh from its morning watering. Sitting down upon a bench, he began to dream again. A well-dressed young man was walking up and down at a short distance, awaiting a woman, no doubt. Yes, she appeared, close-veiled and quick-stepping, and taking his arm. After a brief clasp the hand, they walked away together. Il n'était pas encore 9 heures quand il arriva vers le parc Monceau, frais des embruns du matin. Il s'assit sur un banc et se remit à rêver. Un jeune homme élégant se promenait à quelque distance, attendant une femme sans doute. Oui, elle parut, voilée, marchant vite, et prenant son bras, après une courte poignée de main, ils s'éloignèrent ensemble. A riotous need of love broke out in Duroy's heart, a need of amours at once distinguished and delicate. He rose and resumed his journey, thinking of Forestier. What luck the fellow had. He reached the door at the moment his friend was coming out of it. You here at this time of day. What do you want of me? Un besoin tumultueux d'amour éclata dans le cœur de Duroy, un besoin d'amour distingué, raffiné. Il se leva et se remit en route en songeant à Forestier. Quel vénard que ce garçon-là! Il arriva devant la porte au moment où son ami en sortait. Toi, à cette heure-ci, que me veux-tu? Duroy, taken aback at meeting him thus, just as he was starting off, stammered. You see, I can't manage to write my article. You know the article Monsieur Walter asked me to write on Algeria. It is not very surprising, considering that I have never written anything. Practice is needed for that, as for everything else. I shall get used to it very quickly, I am sure, but I do not know how to set about beginning. I have plenty of ideas, but I cannot manage to express them. Duroy, interdit de le rencontrer ainsi au moment de sortir, balbutia. C'est que. Je n'arrive pas à faire mon article. Tu sais, l'article que M. Walter m'a demandé sur l'Algérie. Ce n'est pas étonnant, du reste, puisque je n'ai jamais rien écrit. Il faut de la pratique pour ça comme pour tout. Je m'y ferai très vite, j'en suis sûr, mais, pour commencer, je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai bien des idées, mais je n'arrive pas à les exprimer. He stopped hesitatingly, and Forestier smiled somewhat slyly, saying, I know what it is. Duroy went on. Yes, it must happen to everyone at the beginning. Well, I came to ask you for a lift. In 10 minutes, you can give me a start, you can show me how to shape it. It will be a good lesson in style you will give me, and really, without you I do not see how I can get on with it. Il s'arrêta, hésitant, et Forestier souriait malicieusement. Je connais ça, Duroy reprit. Oui, cela doit arriver à tout le monde en commençant. Eh bien, je venais te demander un coup de main. En 10 minutes, tu me donneras l'élan, tu me montreras comment on s'y prend pour tourner les phrases. C'est une bonne leçon de style que tu me ferais là, et sans toi, vraiment, je ne m'en tire pas. Forestier still smiled, and tapping his old comrade on the arm, said, Go in and see my wife. She will settle your business quite as well as I could.
I have trained her for that kind of work. I, myself, have not time this morning, or I would willingly have done it for you. Forestier souriait toujours, et, frappant sur l'épaule de son ancien camarade, va trouver ma femme, elle t'arrangera ton affaire aussi bien que moi. Je l'ai dressée à ce travail-là. Moi, je n'ai pas le temps ce matin, sans cela je l'aurais fait volontiers. Duroy suddenly, abashed, hesitated, feeling afraid. But I cannot call on her at this time of the day. Oh yes, she is up. You will find her in my study arranging some notes for me. Duroy refused to go upstairs, saying, No, I can't think of such a thing. Duroy, intimidé soudain, hésitait, n'osant point, mais je ne peux pas me présenter chez elle comme ça. Mais si, parfaitement. Elle est levée. Tu la trouveras dans mon cabinet en train de mettre en ordre des notes pour moi. Duroy refusait de monter. Non. Ça ne va pas. Forestier took him by the shoulders, twisted him round on his heels, and pushing him towards the staircase, said, Go along, you great donkey, when I tell you to. You are not going to oblige me to go up these flights of stairs again, to introduce you, and explain the fix you are in. Forestier le saisit par les épaules, le fit pivoter sur ses talons et le poussant vers l'escalier. Mais va donc, grand sot, quand je te dis d'y aller. Tu ne vas pas m'obliger à remonter mes 3 étages pour te présenter et t'expliquer de quoi il s'agit. Then Duroy made up his mind. Thanks, then, I will go up, he said. I shall tell her that you forced me, positively forced me to come and see her. All right. She won't scratch your eyes out. Above all, do not forget our appointment for 3 o'clock. Oh, don't be afraid about that. Alors Duroy se décida. Merci, j'y vais, dit-il. Je lui dirai que tu m'as forcé, que tu m'as absolument forcé à monter. C'est ça. Elle ne te mangera pas, sois tranquille. Surtout n'oublie pas, tantôt, 3 heures. Oh, n'aie pas peur. Forestier hastened off, and Duroy began to ascend the stairs slowly, step by step, thinking over what he should say, and feeling uneasy as to his probable reception. The manservant, wearing a blue apron, and holding a broom in his hand, opened the door to him. Forestier s'éloigna rapidement, et Duroy se mit à monter lentement les marches en réfléchissant à ce qu'il allait dire et en s'inquiétant de l'accueil qu'il recevrait. Le domestique vint ouvrir. Il avait un tablier bleu et tenait un balai à la main. Master is not at home, he said, without waiting to be spoken to. Duroy persisted. Ask Madame Forestier, said he, whether she will receive me, and tell her that I have come from her husband, whom I met in the street. Then he waited while the man went away, returned, and opening the door on the right, said, Madame will see you, sir. Monsieur n'y est point, dit-il sans attendre la question. Duroy insista. Demandez à Madame Forestier si elle peut me recevoir, et dites-lui que je viens de la part de son mari que j'ai rencontré dans la rue. Puis il attendit. L'homme revint, ouvrit une porte à droite. Madame vous attend, monsieur. She was seated in an office armchair in a small room, the walls of which were wholly hidden by books carefully ranged on shelves of blackwood. The bindings of various tints, red, yellow, green, violet, and blue, gave some color and liveliness to those monotonous lines of volumes. Elle était assise dans un fauteuil de bureau, dans une petite pièce dont les murs disparaissaient entièrement sous les livres bien rangés sur des planches de bois noir. Les reliures de tons divers, rouges, jaunes, vertes, violettes et bleues, mettaient de la couleur et de la gaieté dans cet alignement monotone de volumes. She turned round, still smiling. She was wrapped in a white dressing gown trimmed with lace, and as she held out her hand, displayed her bare arm in its wide sleeve. All ready, said she, and then added, that is not meant for a reproach, but a simple question. Elle se tourna, souriant toujours. Elle était enveloppée dans un peignoir blond garni de dentelle, et quand elle tendit la main, son bras n'eût sorti de la manche large. Déjà, dit-elle, puis elle ajouta, ce n'est pas un reproche, c'est une simple constatation. Oh, madam, I did not want to come up, but your husband, whom I met at the bottom of the house, obliged me to. I am so confused that I dare not tell you what brings me. She pointed to a chair, saying, sit down and tell me about it. Oh, madame, je ne voulais pas monter, mais votre mari, que j'ai rencontré en bas, m'y a forcé. Je suis si confus que je n'ose vous expliquer ce qui m'amène. Elle désigna un siège, asseyez-vous et parlez. She was twirling a goose quill between her fingers,
and in front of her was a half-written page, interrupted by the young fellow's arrival. She seemed quite at home at this work table, as much at her ease as if in her drawing room, engaged on everyday tasks. Elle maniait une plume d'oie entre ses doigts. Devant elle, une page commencée demeurait interrompue par la visite du jeune homme. Elle semblait chez elle à cette table de travail, à l'aise comme dans son salon pour accomplir sa besogne quotidienne. A faint perfume emanated from her dressing gown, the fresh perfume of a recent toilet. Duroy sought to divine, fancied he could trace, the outline of her plump, youthful figure through the soft material enveloping it. Un parfum léger s'exhalait du peignoir, le parfum frais d'une toilette récente. Et Duroy cherchait à deviner, croyait voir le corps jeune et reposé de la femme à travers l'étoffe légère qui l'enveloppait. She went on, as he did not reply. Well, come tell me, what is it? He murmured hesitatingly. Well, you see, but I really dare not. I was working last night very late and quite early this morning on the article upon Algeria, upon which Monsieur Walter asked me to write, and I cannot get on with it. I tore up all my attempts. I am not accustomed to this kind of work, and I came to ask Forestier to help me this once. Elle reprit, comme il ne répondait point. Voyons, dites-moi ce que c'est, il murmura, en hésitant. Voilà. Mais c'est que je n'ose vraiment pas. C'est que j'ai travaillé hier au soir fort tard et ce matin de très bonne heure sur l'article que M. Walter m'a demandé sur l'Algérie et je n'arrive à rien. J'ai déchiré tous mes essais. Je ne suis pas habitué à ce travail-là, moi, et je venais demander à Forestier de m'aider. She interrupted him, laughing heartily. And he told you to come and see me? That is a nice thing. Yes, madam. He said that you will get me out of my difficulty better than himself. But I did not dare, I did not wish to, you understand. Elle l'interrompit, riant de tout son cœur, et il vous a dit de venir me trouver. C'est gentil, ça, oui, madame. Il m'a dit que vous me tireriez d'embarras mieux que lui. Mais moi je n'osais pas. Je ne voulais pas. Vous comprenez. She rose, saying, It will be delightful to work in collaboration with you like that. I am charmed at the notion. Come, sit down in my place, for they know my handwriting at the office, and we will knock you off an article. Oh, but a good one. Elle se leva. Ce sera charmant de travailler en collaboration comme ça. J.E. Suis ravi de l'idée. Tenez, asseyez-vous à ma place, car on connaît mon écriture au journal. Et nous allons vous fabriquer un article, mais là, un bon. He sat down, took a pen, spread a sheet of paper before him, and waited. Madame Forestier, standing by, watched him make these preparations, then took a cigarette from the mantel-shelf and lit it. I cannot work without smoking, said she. Come, what are you going to say? Il s'assit, prit une plume, étala devant lui une feuille de papier, et attendit. Madame Forestier, debout, le regardait faire ses préparatifs, puis elle prit une cigarette sur la cheminée et l'alluma. Je ne peux pas travailler sans fumer, dit-elle. Voyons, qu'est-ce que vous allez raconter? He lifted his head towards her with astonishment. But that is just what I don't know, since it is that I came to see you about. She replied, Oh, I will put it in order for you. I will make the sauce, but then I want the materials of the dish. Il leva la tête vers elle avec étonnement. Mais c'est justement ce que je ne sais pas. Elle répliqua, Oh, je me charge de l'arrangement. Je ferai la sauce, mais il me faut le plat. He remained embarrassed before her. At length he said, hesitatingly, I should like to relate my journey, then, from the beginning. Then she sat down before him on the other side of the table, and looking him in the eyes. Well, tell it me first. For myself alone, you understand, slowly, and without forgetting anything, and I will select what is to be used of it. Il demeurait embarrassé devant elle. Enfin, il dit, en hésitant, je voudrais raconter mon voyage depuis le commencement. Alors elle s'assit en face de lui, de l'autre côté de la table, et le regardant dans les yeux. Eh bien, racontez-le-moi d'abord, à moi toute seule. Vous comprenez? Tout doucement, sans rien oublier, et je choisirai ce qu'il faut prendre. But as he did not know where to commence, she began to question him as a priest would have done in the confessional, putting precise questions which recalled to him forgotten details, people encountered and faces merely caught sight of. Mais comme il ne savait pas où commencer, elle se mit à l'interroger comme aurait fait un confesseur,
posant des questions précises qui lui rappelaient des détails oubliés, des personnages rencontrés, des figures seulement entrevues. When she had made him speak thus for about a quarter of an hour, she suddenly interrupted him with, "Now we will begin. In the first place, we will imagine that you are narrating your impressions to a friend, which will allow you to write a lot of tomfoolery, to make remarks of all kinds, to be natural and funny if we can. Begin." Quand elle lui fait parler ainsi pendant un quart d'heure environ, elle l'interrompit tout à coup. "Maintenant, nous allons commencer. D'abord, nous supposons que vous racontez vos impressions à un ami, ce qui vous permet de dire un tas de bêtises, de faire toutes les remarques qui vous passent par la tête, d'être naturel et drôle si nous pouvons. Commencez. My dear Henry, you want to know what Algeria is like, and you shall. I will send you, having nothing else to do, in a little cabin of dried mud, which serves me as a habitation, a kind of journal of my life, day by day, and hour by hour. It will be a little lively at times, more is the pity, but you are not obliged to show it to your lady friends. Mon cher Henri, tu veux savoir ce que c'est que l'Algérie, et tu vas le savoir. Je t'enverrai, n'ayant pas autre chose à faire dans la petite case de torchis qui me sert de logement, une sorte de journal de ma vie, jour par jour, heure par heure. Ce sera un peu vif quelquefois. Tant pis, tu n'es pas obligé de le montrer à ta femme. She paused to relight her cigarette, which had gone out, and the faint creaking of the quill on the paper stopped, too. "Let us continue," said she. Elle s'arrêta pour rallumer sa cigarette éteinte, et aussitôt le petit grincement de la plume sur le papier s'arrêta. "Continuons," dit-elle. "Algeria is a great French country on the frontiers of the great unknown countries, called the Desert, the Sahara, Central Africa, etc. etc. Algiers is the door, the pretty white door of this strange continent. But it is first necessary to get to it, which is not a rosy job for everyone. I am, an excellent horseman, since I break in the colonel's horses, but a man may be a very good rider and a very bad sailor. That is my case. L'Algérie est un grand pays français sur la frontière des grands pays inconnus qu'on appelle le désert, le Sahara, l'Afrique centrale, etc., etc. Alger est la porte blanche et charmante de cet étrange continent. Mais il faut d'abord y aller, ce qui n'est pas rose pour tout le monde. Je suis, tu le sais, un excellent cavalier, puisque je dresse les chevaux du colonel, mais on peut être bon écuyer et mauvais marin. C'est mon cas. You remember Surgeon Major Simbretras, whom we used to call Old Ipecacuanha, and how, when we thought ourselves ripe for a 24-hour stay in the infirmary, that blessed sojourning place, we used to go up before him. How he used to sit in his chair, with his fat legs in his red trousers, wide apart, his hands on his knees, and his elbows stuck, rolling his great eyes and gnawing his white mustache. Te rappelles-tu le Major Simbretras que nous appelions IPK, et comme nous allions le consulter quand nous nous jugions mûrs pour une permission de 24 heures à l'infirmerie, cette bienheureuse infirmerie où l'on flânait si doucement, comme il s'asseyait sur sa chaise, avec ses grosses jambes écartées sous son pantalon rouge, ses mains sur ses genoux et ses coudes en dehors, roulant ses gros yeux et mâchonnant sa moustache blanche. You remember his favorite mode of treatment. This man's stomach is out of order. Give him a dose of emetic number 3, according to my prescription, and then 12 hours off duty, and he will be all right. It was a sovereign remedy, that emetic, sovereign and irresistible. One swallowed it because one had to. Then when one had undergone the effects of old Ipecacuanha's prescription, one enjoyed 12 well-earned hours' rest. Tu te rappelles sa prescription favorite. Cet homme à l'estomac patraque. Donnez-lui de l'émétique numéro 3 selon ma formule. Puis 12 heures de repos. Il n'y a que ça, c'était souverain, l'émétique, souverain et irréfutable. On l'avalait parce qu'il le fallait. Puis, quand on avait subi l'effet de la médecine du Major IPK, on savourait 12 heures de repos bien gagnées. Well, my dear fellow, to reach Africa, it is necessary to undergo for 40 hours the effects of another kind of irresistible emetic, according to the prescription of the Company Transatlantique. She rubbed her hands, delighted with the idea. Eh bien, mon vieux, pour aller en Afrique, il faut subir, pendant 40 heures, l'effet d'un autre émétique irrésistible, selon la formule de la Compagnie Transatlantique. Elle se frottait les mains, ravie de cette idée. She got up and walked about after having lit another cigarette, and dictated as she puffed out little whiffs of smoke, which, issuing at first through a little round hole in the midst of her compressed lips, slowly evaporated,
leaving in the air faint gray lines, a kind of transparent mist, like a spider's web. Elle se leva et se mit à marcher, après avoir allumé une nouvelle cigarette, et elle dictait en soufflant de petites bouffées grises qui sortaient d'abord par un petit trou rond percé entre ses lèvres serrées, puis s'élargissaient, se déchiraient, laissant dans l'air de vagues traînées grises une sorte de brouillard transparent comme une toile d'araignée. Sometimes with her open hand she would brush these light traces aside. At others she would cut them asunder with her forefinger, and then watch with serious attention the two halves of the almost impenetrable vapor slowly disappear. Parfois, d'un revers de la main, elle effaçait ces traces légères. Parfois, elle les coupait d'un coup de doigt et regardait avec une attention grave les deux tronçons de vapeur imperceptibles s'anéantir lentement. Duroy, with his eyes, followed all her gestures, her attitudes, the movements of her form and features, busied with this vague pastime which did not preoccupy her thoughts. She now imagined the incidents of the journey, sketched traveling companions invented by herself, and a love affair with the wife of a captain of infantry on her way to join her husband. Et Duroy, les yeux levés vers elle, suivait tous ses gestes, toutes ses attitudes, tous les mouvements de son corps et de son visage occupés à cette besogne vague qui ne fatiguait point sa pensée. Elle imaginait maintenant les péripéties du voyage, esquissait des compagnons de route inventés par elle et une intrigue d'amour avec la femme d'un capitaine d'infanterie qui allait rejoindre son mari. Then, sitting down again, she questioned Duroy on the topography of Algeria, of which she was absolutely ignorant. In 10 minutes, she knew as much about it as he did, and she dictated a little chapter of political and colonial geography to coach the reader up in such matters and prepare him to understand the serious questions which were to be brought forward in the following articles. Puis, s'étant assise, elle interrogea Duroy sur la topographie de l'Algérie qu'elle ignorait absolument. En 10 minutes, elle en sut autant que lui, et elle fit un petit chapitre de géographie politique et coloniale pour mettre le lecteur au courant et le bien préparer à comprendre les questions sérieuses qui allaient être soulevées dans les articles suivants. She continued by a trip into the provinces of Oran, a fantastic trip, in which it was, above all, a question of women, Moorish, Jewish, and Spanish. That is what interests most, she said. She wound up by a sojourn at Saida, at the foot of the great tablelands, and by a pretty little intrigue between the sub-officer, Georges Duroy, and a Spanish work-girl employed at the Alpha factory at Ain el-Hadjar. Elle continua par une excursion dans la province d'Oran, une excursion fantaisiste où il était surtout question des femmes, des Mauresques, des Juives et des Espagnols. C'est ce qui intéresse le plus, disait-elle. Elle termina par un séjour à Saïda, au pied des hauts plateaux, et par une jolie petite intrigue entre le sous-officier Georges Duroy et une Espagnole employée à la fabrique d'Alpha d'Ain el-Hadjar. She described their rendezvous at night amidst the bare, stony hills, with jackals, hyenas, and Arab dogs yelling, barking, and howling among the rocks. And she gleefully uttered the words, "To be continued." Then rising, she added, "That is how one writes an article. My dear sir, sign it, if you please." Elle racontait leur rendez-vous dans la nuit sonore, au milieu des pierres. Nue, avec les chacals, les hyènes et les chiens arabes qui jappaient, hurlaient et glapissaient parmi les rochers. Et elle prononça d'un ton joyeux, à suivre. Puis, se relevant, c'est comme ça qu'on fait un article, mon cher monsieur. Signez, s'il vous plaît. He hesitated. But sign it, I tell you. Then he began to laugh, and wrote at the bottom of the page, Georges Duroy. She went on smoking as she walked up and down, and he still kept looking at her, unable to find anything to say to thank her, happy to be with her, filled with gratitude, and with the sensual pleasure of this newborn intimacy. Il hésitait. Mais signez donc. Alors il se mit à rire et écrivit au bas de la page, Georges Duroy. Elle continuait à fumer en marchant, et lui, toujours assis, la regardait, ne trouvant rien à dire pour la remercier, heureux d'être auprès d'elle, saisi d'une reconnaissance et d'une intimité sensuelle toute nouvelle. It seemed to him that everything surrounding him was part of her, everything down to the walls covered with books. The chairs, the furniture, the air in which the perfume of tobacco was floating, had something special, nice, sweet, and charming, which emanated from her. Il lui semblait que tout ce qui l'entourait faisait partie d'elle, tout jusqu'aux murs couverts de livres. Les chaises, les meubles, l'air où flottait l'odeur du tabac, avaient quelque chose de particulier, de bon, de doux, de charmant, qui venait d'elle.
Suddenly she asked, "What do you think of my friend, Madame de Morel?" He was surprised and answered, I think her very charming." "Is it not so?" "Yes, certainly." He longed to add, "but not so much as yourself," but dared not. Tout à coup elle demanda, "Que pensez-vous de mon amie, Madame de Marelle?" Il fut surpris. Je la trouve. Très séduisante, n'est-ce pas? Oui, certes. Il avait envie d'ajouter, mais pas autant que vous, et n'osa point. She resumed, and if you only knew how funny, original, and intelligent she is. She is a bohemian, a true bohemian. That is why her husband scarcely cares for her. He only sees her defects, and does not appreciate her good qualities. Elle reprit, "Si vous saviez comme elle est drôle, originale et intelligente. C'est une bohème, une vraie bohème. C'est pour ça que son mari l'aime médiocrement. Il ne voit que ses défauts et n'apprécie point ses qualités." Duroy felt stupefied at learning that Madame de Morel was married, and yet it was only natural that she should be. He said, "Oh, she is married, then. And what is her husband?" Madame Forestier gently shrugged her shoulders and raised her eyebrows, with a gesture of incomprehensible meaning. Duroy s'étonnait d'apprendre que Madame de Marelle était mariée. C'était pourtant naturel. Il demanda, "Ah, elle est mariée? Et que fait son mari?" Madame Forestier haussa doucement les épaules et leva les sourcils avec un geste d'une signification incompréhensible. "Oh, he is an inspector on the Northern Railway. He spends 8 days out of a month in Paris. What his wife calls obligatory service, or weekly duty, or Holy Week. When you know her better, you will see how nice and bright she is. Go and call on her one of these days." "Oh, il est inspecteur à la ligne du Nord. Il passe 8 jours par mois à Paris. Ce que sa femme appelle le service obligatoire, ou bien la corvée hebdomadaire, ou bien encore la semaine sainte. Quand vous la connaîtrez davantage, vous verrez comme elle est gentille et intelligente. Allez donc la voir un de ces jours." Duroy no longer thought of leaving. It seemed to him that he was going to stop forever, that he was at home. But the door opened noiselessly, and a tall gentleman entered without being announced. He stopped short on seeing a stranger. Duroy ne songeait plus à s'en aller. Il lui semblait qu'il allait rester là toujours, qu'il était chez lui. Mais la porte s'ouvrit sans bruit, et un grand monsieur entra sans être annoncé. Il s'arrêta en apercevant un étranger. Madame Forestier seemed troubled for a moment. Then she said in natural tones, though a slight rosy flush had risen to her cheeks, "Come in. My dear sir, I must introduce one of Charles's old friends, Monsieur Georges Duroy, a future journalist." Then, in another tone, she added, "Our best and most intimate friend, the Count de Vaudrec." Madame Forestier sembla troublée une seconde, puis elle dit, de sa voix naturelle, bien qu'une légère rougeur lui eût monté aux joues, "Entrez, mon cher Côte. Je vous présente un bon camarade de Charles, Monsieur Georges Duroy, un futur journaliste." Puis, d'un autre ton, elle ajouta, "Notre meilleur et plus intime ami, le Comte de Vaudrec." The two men bowed, looking each other in the eyes, and Duroy at once took his leave. There was no attempt to detain him. He stammered a few thanks, grasped the outstretched hand of Madame Forestier, bowed again to the newcomer, who preserved the cold, grave air of a man of position, and went out quite disturbed, as if he had made a fool of himself. Les deux hommes se saluèrent en se regardant dans les yeux, et Duroy prit aussitôt congé. On any low-written point. Il balbutia quelques remerciements, serra la main tendue de Madame Forestier, salua de nouveau le nouveau venu qui gardait un visage froid et grave d'homme du monde, et il sortit tout troublé, comme s'il avait commis une maladresse. On finding himself once more in the street, he felt sad and uneasy, haunted by the vague idea of some hidden vexation. He walked on, asking himself whence came this sudden melancholy. He could not tell, but the stern face of the Count de Vaudrec, already somewhat aged, with gray hair, and the calmly insolent look of a very wealthy man, constantly recurred to his recollection. Quand il se retrouva dans la rue, il se sentit triste et inquiet, hanté par la vague idée d'un chagrin caché. Il marchait, se demandant d'où lui venait cette tristesse soudaine. Il ne savait point, mais la figure sévère du comte de Vaudrec, déjà vieilli, avec ses cheveux gris, et l'air calme et insolent de l'homme très riche, demeurait devant ses yeux.
He noted that the arrival of this unknown, breaking off a charming tete-a-tete, had produced in him that chilly, despairing sensation that a word overheard. A trifle noticed, the least thing suffices sometimes to bring about. It seemed to him, too, that this man, without his being able to guess why, had been displeased at finding him there. Il s'aperçut que l'arrivée de cet inconnu, roupant un tête-à-tête charmant, avait produit en lui cette sensation froide et désolante qu'un mot entendu, qu'un rien aperçu, que la moindre chose suffit parfois à déterminer. Il lui semblait aussi que cet homme, sans qu'il pût deviner pourquoi, avait été mécontent de le trouver là. He had nothing more to do till 3 o'clock, and it was not yet noon. He had still 6 francs 50 centimes in his pocket, and he went and lunched at a Bouillon Duval. Then he prowled about the boulevard, and as 3 o'clock struck, ascended the staircase, in itself an advertisement, of the Vie Française. Il n'avait plus rien à faire jusqu'à 3 heures, et il n'était pas encore midi. Il lui restait 6 francs 50, et il alla déjeuner chez Duval. Puis il rôda sur le boulevard, et comme 3 heures sonnaient, il monta l'escalier d'apparat de la Vie Française. The messengers in waiting were seated with folded arms on a bench, while at a kind of desk a doorkeeper was sorting the correspondence that had just arrived. The entire get-up of the place, intended to impress visitors, was perfect. Everyone had the appearance, bearing, dignity, and smartness suitable to the ante-room of a large newspaper. Les garçons de bureau, assis sur une banquette, se croisaient les bras, tandis qu'à une sorte de pupitre un huissier triait la correspondance arrivée. Toute la mise en scène était parfaite pour en imposer aux visiteurs. Chacun avait sa tenue, son aspect, sa dignité, son allure convenable au vestibule d'un grand journal. Monsieur Walter, if you please, inquired Duroy. The manager is engaged, sir, replied the doorkeeper. Will you take a seat, sir? And he indicated the waiting room, already full of people. M. Walter, s'il vous plaît? Demanded Duroy. Le directeur est en conférence, monsieur, répondit l'huissier. Monsieur veut-il s'asseoir? Et il indiqua le salon d'attente, déjà plein de monde. There were men grave, important-looking and decorated, and men without visible linen, whose frock coats, buttoned up to the chin, bore upon the breast stains recalling the outlines of continents and seas on geographical maps. There were 3 women among them. Il y avait là des gens graves, importants, décorés, et des gens douteux dont le linge était suspect, dont la redingote boutonnée jusqu'au cou portait sur la poitrine des taches rappelant les formes des continents et des mers sur les cartes de géographie. 3 femmes se trouvaient parmi eux. One of them was pretty, smiling, and decked out, and had the air of a gay woman. Her neighbor, with a wrinkled, tragic countenance, decked out also, but in more severe fashion, had about her something worn and artificial, which old actresses generally have. A kind of false youth, like a scent of stale love. L'une d'elles était jolie, pimpante, coquette, et avait l'air d'une fille. Sa voisine, à la mine grave et tragique, paraît elle aussi, mais d'une parure plus sévère, avait dans toute sa personne, dans sa toilette, quelque chose d'usé, de faux, cette apparence qu'ont les anciennes actrices qui ont mal tourné, une sorte de beauté passée en déshonneur, comme un parfum d'amour évaporé. The 3rd woman, in mourning, sat in a corner, with the air of a desolate widow. Duroy thought that she had come to ask for charity. However, no one was ushered into the room beyond, and more than 20 minutes had elapsed. La 3e, en grand deuil, assise dans un coin, avait l'air d'une veuve désolée. Duroy pensa qu'elle venait demander l'aumône. Cependant, personne n'était introduit chez le directeur, et plus de 20 minutes s'étaient écoulées. Duroy was seized with an idea, and going back to the doorkeeper, said, Monsieur Walter made an appointment for me to call on him here at 3 o'clock. At all events, see whether my friend, Monsieur Forestier, is here. He was at once ushered along a lengthy passage, which brought him to a large room where 4 gentlemen were writing at a large green-covered table. Duroy eut une idée. Revenant vers l'huissier, Monsieur Walter m'a donné rendez-vous à 3 heures, dit-il. En tout cas, prévenez-le que Monsieur Forestier est ici. On le fit passer aussitôt dans un long couloir qui le conduisit dans une grande pièce où 4 messieurs écrivaient autour d'une vaste table verte. Forestier, standing before the fireplace, was smoking a cigarette and playing at cup and ball. He was very clever at this, and kept spiking the huge ball of yellow boxwood on the wooden point.
He was counting 22, 23, 24, 25. 26, said Duroy. Forestier, debout devant la cheminée, fumait une cigarette en jouant au bilboquet. Il était fort adroit à ce jeu et enfilait sans cesse la grosse boule de buis jaune sur la pointe de bois. Il comptait 22, 23, 24, 25, 26, dit Duroy. His friend raised his eyes, without interrupting the regular movement of his arm, saying, "Oh, here you are, then. Yesterday, I landed the ball 57 times, right off. There is only St. Potton who can beat me at it among those here. Have you seen the governor? There is nothing funnier than to see that old tubby Norbert playing at cup and ball. He opens his mouth as if he was going to swallow the ball every time." Son ami leva les yeux sans interrompre le mouvement régulier de son bras. Ah, te voilà. Hier, j'ai fait 57 coups sans manquer. Il n'y a que Saint-Potin qui soit plus fort que moi, ici. As-tu vu le patron? Il n'y a rien de plus drôle que de voir le père Norbert jouer au bilboquet. Il ouvre la bouche comme s'il allait avaler la boule. One of the others turned round towards him, saying, "I say, Forestier, I know of one for sale, a beauty in West Indian wood. It is said to have belonged to the Queen of Spain. They want 60 francs for it. Not dear." Forestier asked, "Where does it hang out?" Un des rédacteurs se tourna vers lui. "Dis donc, Forestier, je connais un marchand qui a un bilboquet superbe en bois des îles. Il paraît qu'il a appartenu à la reine d'Espagne. Il en veut 60 francs. Pas cher." Forestier demanda, "Où demeure-t-il?" And as he had missed his 37th shot, he opened a cupboard in which Duroy saw a score of magnificent cups and balls, arranged and numbered like a collection of art objects. Then, having put back the one he had been using in its usual place, he repeated, "Where does this gem hang out?" Et comme il manquait son 37e coup, il ouvrit une armoire où Duroy aperçut une vingtaine de bilboquets magnifiques, rangés et numérotés comme une collection. Puis, ayant remis celui dont il se servait à sa place ordinaire, il répéta, "Où demeure donc ce marchand?" The journalist replied, "At a box office keeper's of the vaudeville. I will bring it you tomorrow, if you like." "All right. If it is really a good one, I will take it. One can never have too many." Then, turning to Duroy, he added, "Come with me. I will take you in to see the governor. Otherwise, you might be getting moldy here till 7 in the evening." Le journaliste répondit, chez un employé du contrôle, au vaudeville. "Je te l'apporterai demain si tu veux." "Parfait. S'il est vraiment bien, je le prends. On n'en a jamais trop." Puis, se tournant vers Duroy, il ajouta, "Viens avec moi, je vais te faire entrer chez le patron. Sans ça tu poireauteras ici jusqu'à 7 heures du soir." They recrossed the waiting room, in which the same people were waiting in the same order. As soon as Forestier appeared, the young woman and the old actress, rising quickly, came up to him. He took them aside one after the other into the bay of the window, and although they took care to talk in low tones, Duroy noticed that they were on familiar terms. Ils retraversèrent le salon d'attente où les mêmes personnes attendaient dans le même ordre. Dès que Forestier parut, la jeune femme et la vieille actrice se levèrent vivement et vinrent à lui. Il les emmena l'une après l'autre dans l'embrasure de la fenêtre, et bien qu'elle eût soin de parler bas, Duroy remarqua qu'elle le tutoyait. Then, having passed through 2 padded doors, they entered the manager's room. The conference, which had been going on for an hour or so, was nothing more than a game at écarté with some of the gentlemen with the flat-brimmed hats whom Duroy had noticed the night before. Puis, ayant traversé 2 portes capitonnées, ils pénétrèrent dans le cabinet du directeur. La conférence, qui durait depuis 1 heure, était une partie d'écarté, avec quelques-uns de ces messieurs à chapeau plat que Duroy avait remarqué la veille. Monsieur Walter dealt and played with concentrated attention and crafty movements, while his adversary threw down, picked up, and handled the light bits of colored pasteboard with the swiftness, skill, and grace of a practiced player. Norbert de Varenne, seated in the managerial armchair, was writing an article. Jacques Rival, stretched at full length on a couch, was smoking a cigar with his eyes closed. Monsieur Walter donnait et jouait avec une attention concentrée et des mouvements rusés, tandis que son adversaire jetait, ramassait et maniait les minces cartons colorés avec la souplesse, l'adresse et la grâce d'un joueur consommé. Norbert de Varenne, assis dans le fauteuil directorial, écrivait un article. Jacques Rival, étendu tout de son long sur un canapé, fumait un cigare les yeux fermés.
The room smelled close, with that blended odor of leather-covered furniture, stale tobacco, and printing ink peculiar to editors' rooms and familiar to all journalists. Upon the blackwood table, inlaid with brass, lay an incredible pile of papers, letters, cards, newspapers, magazines, bills, and printed matter of every description. On sentait là le renfermé, le cuir des meubles, le tabac froid et l'imprimerie, cette odeur particulière des salles de rédaction que connaissent tous les journalistes. Sur la table de bois noir incrustée de cuivre traînait un amas invraisemblable de papiers, de lettres, de cartes, de journaux, de revues, de factures et d'imprimés de toutes sortes. Forestier shook hands with the punters standing behind the card players, and without saying a word watched the progress of the game. Then, as soon as Daddy Walter had won, he said, "Here is my friend, Duroy." The manager glanced sharply at the young fellow over the glasses of his spectacles, and said, "Have you brought my article? It would go very well today with the Morel debate." Forestier serra la main des Pontes debout derrière les joueurs et, sans dire un mot, regarda jouer. Puis, dès que le père Walter eut gagné, il annonça, "Voici mon ami Duroy." Le directeur regarda brusquement le jeune homme par-dessus le verre de ses lunettes et dit, "Avez-vous apporté mon article? Il irait très bien aujourd'hui avec la discussion morale." Duroy took the sheets of paper folded in four from his pocket, saying, "Here it is, sir." The manager seemed pleased and remarked with a smile, "Very good, very good. You are a man of your word. You must look through this for me, Forestier." Duroy tira de sa poche les feuilles de papier pliées en quatre. "Le voici, monsieur." Le directeur parut compte et remarqua, en souriant, très bien, vous êtes un homme de parole. Il faut regarder ça, Forestier." But Forestier hastened to reply, "It is not worthwhile, Monsieur Walter. I did it with him to give him a lesson in the tricks of the trade. It is very well done." And the manager, who was gathering up the cards dealt by a tall, thin gentleman, a deputy belonging to the left center, remarked with indifference, "All right then." Mais Forestier s'empressa de répondre, "Ce n'est pas la peine, Monsieur Walter, j'ai fait ça avec lui pour lui donner une leçon. C'est très bien tourné." Et le directeur, qui battait les cartes tout en parlant, dit avec indifférence, "Parfait." Forestier, however, did not let him begin the new game, but stooping, murmured in his ear, "You know you promised me to take on Duroy to replace Marambot. Shall I engage him on the same terms?" "Yes, certainly." Taking his friend's arm, the journalist led him away, while Monsieur Walter resumed the game. Forestier ne le laissa point commencer une nouvelle partie, et se penchant, lui murmura dans l'oreille, "Vous savez, vous m'avez promis de prendre Duroy pour remplacer Marambo. Faut-il l'engager aux mêmes conditions? Parfaitement." Et prenant le bras de son ami, le journaliste l'entraîna, tandis que M. Walter se remettait à jouer. Norbert de Varenne had not lifted his head. He did not appear to have seen or recognized Duroy. Jacques Rival, on the contrary, had taken his hand with the marked and demonstrative energy of a comrade who may be reckoned upon in the case of any little difficulty. Norbert de Varenne n'avait point levé la tête. Il ne semblait pas avoir vu ni reconnu Duroy. Jacques Rival, au contraire, lui avait serré la main avec l'énergie marquée et démonstrative d'un camarade sur qui l'on peut compter dans les circonstances difficiles. They passed through the waiting room again, and as everyone looked at them, Forestier said to the youngest of the women, in a tone loud enough to be heard by the rest, "The manager will see you directly. He is just now engaged with 2 members of the Budget Committee." Ils retraversèrent le salon d'attente, et comme tout le monde les regardait, Forestier dit à la plus jeune des femmes, d'une voix assez haute pour être entendue de ses voisins, "Le directeur va vous recevoir tout à l'heure. Il est en ce moment avec 2 membres de la commission du budget." Then he passed swiftly on, with an air of hurry and importance, as though about to draft at once an article of the utmost weight. As soon as they were back in the reporter's room, Forestier at once took up his cup and ball, and as he began to play with it again, said to Duroy, breaking his sentences in order to count, "You will come here every day at 3 o'clock, and I will tell you the places you are to go to, either during the day, or in the evening, or the next morning. 1. I will give you, first of all, a letter of introduction to the head of the first department of the Prefecture of Police. 2. Who will put you in communication with one of his clerks. You will settle with him about all the important information. 3. From the Prefecture, official and quasi-official information, you know.
In all matters of detail you will apply to Saint Potin, who is up in the work, for you can see him by and by or tomorrow. You must, above all, cultivate the knack of dragging information out of men I send you to see 5, and to get in everywhere, in spite of closed doors 6. You will have for this a salary of 200 francs a month, with 2 sous a line for the paragraphs you glean 7, and 2 sous a line for all articles written by you to order on different subjects 8. Puis il passa rapidement, avec un air affairé et important, comme s'il allait rédiger immédiatement un article de la plus haute gravité. Dès qu'il fut revenu dans la salle de rédaction, Forestier reprit aussitôt son bilboquet, et tout en recommençant à jouer, il dit à Duroy en coupant ses phrases pour compter. Tu viendras ici tous les jours à 3 heures, et je te dirai les endroits où il faut aller, soit dans la journée, soit dans la soirée, soit le matin du lendemain. 1. Je vais d'abord te donner une lettre d'introduction pour le chef du premier bureau de la préfecture de police. 2. Qui te mettra en rapport avec un de ses employés. Tu t'arrangeras avec lui pour toutes les nouvelles importantes. 3. De la préfecture, les nouvelles officielles et quasi-officielles, tu comprends. Dans tous les détails, tu t'adresseras à Saint-Potin, qui est au courant. 4. Tu le verras tantôt ou demain. Il faut surtout que tu cultives l'art de tirer les vers du nez aux gens que j'enverrai interviewer. 5. Et d'entrer partout malgré les consignes. 6. Pour cela tu auras, comme appointement, 200 francs par mois, plus 2 sous la ligne pour les comptes rendus de tes reportages. 7. Plus 2 sous la ligne pour tous les articles que tu rédigeras sur commande, sur des sujets divers. 8. Then he gave himself up entirely to his occupation, and went on slowly counting. 9, 10, 11, 12, 13. He missed the 14th and swore, Damn that 13, it always brings me bad luck. I shall die on the 13th of some month, I am certain. Puis il s'abandonna tout entier à sa distraction et continua de compter lentement. 9, 10, 11, 12, 13. Il manqua le 14e et jura, nom de Dieu de 13. Il me portera toujours malheur, celui-là. Je mourrai un 13, voilà qui est sûr. One of his colleagues, who had finished his work, also took a cup and ball from the cupboard. He was a little man, who looked like a boy, although he was really 35. Several other journalists having come in, went one after the other, and got out the toy belonging to each of them. Soon there were 6 standing side by side, with their backs to the wall, swinging into the air, with even and regular motion, the balls of red, yellow, and black, according to the wood they were made of. Un de ses collègues qui avait terminé sa besogne prit aussi dans l'armoire. Bill Beckett. C'était un petit homme tout jeune encore, qui avait l'air d'un gamin bien qu'il eut 35 ans. Plusieurs autres journalistes étant entrés, allèrent, l'un après l'autre, prendre l'instrument de leur distraction. Bientôt ils furent 6, debout côte à côte, le dos au mur, lançant en cadence les boules rouges, jaunes et noires, selon le bois dont elles étaient faites. And a match having begun, the 2 who were still working got up to act as umpires. Forestier won by 11 points. Then the little man, with the juvenile aspect, who had lost, rang for the messenger, and gave the order, 9 box. And they began to play again pending the arrival of these refreshments. Et un concours s'organisa. Les 2 qui travaillaient encore se levèrent pour regarder. Forestier gagna de 11 points. Alors le petit homme au visage enfantin qui avait perdu sonna le garçon et commanda, 9 bocs. Et ils reprirent à jouer en attendant les consommations. Duroy drank a glass of beer with his new comrades, and then said to his friend, What am I to do now? I have nothing for you today. You can go if you want to. And our article, will it go in tonight? Yes, but do not bother yourself about it. I will correct the proofs. Write the continuation for tomorrow, and come here at 3 o'clock, the same as today. Duroy but un verre de bière avec ses nouveaux confrères, puis il demanda à son ami, Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Je n'ai rien pour toi aujourd'hui. Tu peux t'en aller si tu veux. Et notre article, ça passera ce soir? Oui, mais ne t'en occupe pas, je corrigerai les épreuves. Fais la suite pour demain, et viens ici à 3 heures, comme aujourd'hui. Duroy, having shaken hands with everyone, without even knowing their names, went down the magnificent staircase with a light heart and high spirits. Duroy, ayant serré toutes les mains, sans même savoir les noms de leurs propriétaires, descendit le somptueux escalier le cœur léger et l'esprit joyeux. Georges Duroy slept badly, so excited was he by the wish to see his article in print.
He was up as soon as it was daylight, and was prowling about the streets long before the hour at which the porters from the newspaper offices run with their papers from kiosque to kiosque. Georges Duroy dormit mal, tant il était agité par le désir de voir son article imprimé. Il fut debout dès l'aube et rôda par les rues bien avant l'heure où les distributeurs des journaux courent de kiosque en kiosque. He went on to the Saint Lazare terminus, knowing that the Vie Française would be delivered there before it reached his own district. As he was still too early, he wandered up and down on the footpath. Il gagna la gare Saint-Lazare, sachant que la Vie Française y arriverait avant d'être distribuée dans son quartier. Comme il était encore trop tôt, il se promena de long en large sur le trottoir. He witnessed the arrival of the newspaper vendor, who opened her glass shop, and then saw a man bearing on his head a pile of papers. He rushed forward. There were the Figaro, the Gil Blas, the Gaulois, the Événement, and 2 or 3 morning journals, but the Vie Française was not among them. Il vit arriver la marchande de journaux qui ouvrait sa baraque de verre, puis aperçut un homme qui portait sur sa tête un tas de papier. Il se précipita. Il y avait le Figaro, le Gil Blas, le Gaulois, l'Événement et 2 ou 3 feuilles du matin, mais la Vie Française ne s'y trouvait pas. Fear seized him. Suppose the recollections of a chasseur de fric had been kept over for the next day, or that by chance they had not at the last moment seemed suitable to Daddy Walter. Turning back to the kiosk, he saw that the paper was on sale, without his having seen it brought there. Une peur le saisit. Supposer que les souvenirs d'un chasseur d'Afrique eussent été remis au lendemain, ou qu'au dernier moment ils n'eussent point paru convenables au père Walter. Retournant vers le kiosque, il s'aperçut que le journal s'y trouvait sans qu'il l'eût vu apporter. He darted forward, unfolded it, after having thrown down the 3 sous, and ran through the headings of the articles on the first page. Nothing. His heart began to beat, and he experienced strong emotion on reading at the foot of A. Column in large letters, Georges Duroy. It was in, what happiness! Il se précipita, le déplia, après avoir jeté les 3 sous, et parcourut les titres des articles de la première page. Rien. Son cœur se mit à battre. Il éprouva une forte émotion en lisant au bas d'une colonne, en gros caractères, Georges Duroy. C'était dedans. Quelle joie! He began to walk along unconsciously, the paper in his hand and his hat on one side of his head, with a longing to stop the passers-by in order to say to them, buy this, there's an article by me in it. Il se mit à marcher sans savoir où, le journal à la main, le chapeau sur le côté, avec une envie d'arrêter les passants pour leur dire « Achetez cela, il y a un article de moi dedans ». He would have liked to have bellowed with all the power of his lungs, like some vendors of papers at night on the boulevards. Read the Vie Française. Read Georges Duroy's article, Recollections of a Chasseur de Fric. And suddenly he felt a wish to read this article himself. Read it in a public place, a café, in sight of all. Il aurait voulu crier de tous ses poumons, comme font le soir sur les boulevards les vendeurs de journaux. Lisez la Vie Française, lisez l'article de Georges Duroy, Souvenir d'un chasseur d'Afrique. Et tout à coup, il eut envie de lire cet article lui-même, de le lire dans un lieu public, dans un café, en vue de tous. He looked about for some establishment already filled with customers. He had to walk in search of one for some time. He sat down at last in front of a kind of wine shop where several customers were already installed, and asked for a glass of rum, as he would have asked for one of absinthe, without thinking of the time. Il chercha un établissement déjà plein de monde. Il dut marcher longtemps. Il s'assit enfin devant une sorte de marchand de vin où plusieurs consommateurs étaient déjà installés, et demanda un rhum, comme il aurait demandé un absinthe, sans songer à l'heure. Then he cried, "Waiter, bring me the Vie Française." A man in a white apron stepped up, saying, "We have not got it, sir. We only take in the Rappel, the Siècle, the Lanierne, and the Petit Parisian." Puis il cria, "Garçon, donnez-moi la Vie Française." Un homme en tablier blanc s'approcha. Nous ne l'avons pas, monsieur. Nous ne recevons que le Rappel, le Siècle, la Lanterne et le Petit Parisien. What a den! Exclaimed Duroy, in a tone of anger and disgust. Here, go and buy it for me. The waiter hastened to do so, and brought back the paper. Duroy began to read his article and several times said aloud, "Very good, very well put," to attract the attention of his neighbors, and inspire them with a wish to know what there was in this sheet. Quelle bouge! S'écria Duroy avec colère et dégoût.
Allez me l'acheter. Le garçon y courut, rapporta le journal. Duroy se mit à lire son article et plusieurs fois dit tout haut « Très bien », pour attirer l'attention de ses voisins et leur donner l'envie de savoir ce qu'il y avait dans cette feuille. Then, on going away, he left it on the table. The master of the place, noticing this, called him back, saying, Sir, you are forgetting your paper. And Duroy replied, I will leave it to you. I have finished with it. There is a very interesting article in it this morning. Puis, en partant, il le laissa sur la table. Le patron de l'établissement, le remarquant, le rappela. Monsieur, vous oubliez votre journal. Et Duroy répondit, Je vous le laisse, j'ai fini de le lire. Il y a d'ailleurs un article fort intéressant ce matin. He did not indicate the article, but he noticed, as he went away, one of his neighbors take the Vie Française up from the table on which he had left it. He thought, what shall I do now? And he decided to go to his office, take his month's salary, and tender his resignation. Il ne désigna pas l'article, mais il vit, en s'en allant, un de ses voisins prendre la Vie Française sur la table où il l'avait laissée. Il pensa, que vais-je faire maintenant? Et il se décida à aller à son bureau toucher son mois et donner sa démission. He felt a thrill of anticipatory pleasure at the thought of the faces that would be pulled up by the chief of his room and his colleagues. The notion of the bewilderment of the chief above all charmed him. He walked slowly, so as not to get there too early, the cashier's office not opening before 10 o'clock. Il savourait d'avance la tête du chef de bureau et de ses collègues. La pensée de la stupéfaction du chef surtout le réjouissait. Il marcha lentement. Pour ne point arriver avant 10 heures, la caisse n'ouvrant qu'à cette heure-là. His office was a large, gloomy room, in which gas had to be kept burning almost all day long in winter. It looked into a narrow courtyard, with other offices on the further side of it. There were 8 clerks there, besides a sub-chief hidden behind a screen in one corner. Son bureau était une grande pièce sombre où il fallait tenir le gaz allumé presque tout le jour en hiver. Elle donnait sur une cour étroite, en face d'autres bureaux. Ils étaient 8 employés là-dedans, plus un sous-chef caché derrière un paravent dans un coin. Duroy first went to get the 118 francs, 25 centimes enclosed in a yellow envelope, and placed in the drawer of the clerk entrusted with such payments, and then, with a conquering air, entered the large room in which he had already spent so many days. Duroy alla d'abord toucher ses 118 francs 25 centimes enfermés dans une enveloppe jaune et placés dans le tiroir du commis chargé des paiements, puis il entra, d'un air victorieux, dans la grande salle de travail où il avait déjà tant souffert. As soon as he came in, the sub-chief, Monsieur Potel, called out to him. Ah, it is you, Monsieur Duroy? The chief has already asked for you several times. You know that he will not allow anyone to plead illness 2 days running without a doctor's certificate. Dès qu'il parut, le sous-chef, Monsieur Potel, l'interpella. Ah, c'est vous, Monsieur Duroy. Le chef vous a déjà demandé plusieurs fois. Vous savez qu'il ne permet pas qu'on invoque la maladie 2 jours de suite sans certificat de médecin. Duroy, who was standing in the middle of the room preparing his sensational effect, replied in a loud voice, I don't care a damn whether he does or not. Duroy, qui se tenait debout au milieu du bureau en préparant son effet, répondit d'une voix forte, Je m'en fiche comme de ma première chemise. There was a movement of stupefaction among the clerks, and Monsieur Potel's features showed affrightedly over the screen, which shut him up as in a box. He barricaded himself behind it for fear of drafts, for he was rheumatic, but had pierced a couple of holes through the paper to keep an eye on his staff. Il y eut un mouvement de stupéfaction parmi les employés, et la tête de Monsieur Potel apparut, effarée, au-dessus du paravent qu'il enfermait comme dans une boîte. Il s'y barricadait par crainte des courants d'air, car il était rhumatisant, mais il avait percé 2 trous dans le papier pour surveiller son personnel. A pin might have been heard to fall. At length the sub-chief said, hesitatingly, You said? I said that I don't care a damn about it. I have only called today to tender my resignation. I am engaged on the staff of the Vie Française at 500 francs a month, and extra pay for all I write. Indeed, I made my debut this morning. On aurait entendu voler une mouche. Enfin, M. Potel demanda avec hésitation. Vous avez dit? J'ai dit que je m'en fichais. Je ne suis venu aujourd'hui que pour donner ma démission. Je suis entré dans la rédaction de la Vie Française à 500 francs par mois, plus les lignes.
J'ai même débuté ce matin. He had promised himself to spin out his enjoyment, but had not been able to resist the temptation of letting it all out at once. The effect, too, was overwhelming. No one stirred. Il s'était promis de faire durer son plaisir, mais il n'avait pas pu résister au désir de dire tout d'un coup. L'effet d'ailleurs était complet. Personne ne remuait. Duroy went on. I will go and inform Monsieur Porthos, and then come and wish you goodbye. And he went out in search of the chief, who exclaimed, on seeing him, Ah, here you are. You know that I won't have, his late subordinate cut him short with. It's not worth while yelling like that. Duroy reprit, Je vais prévenir Monsieur Pertuis, et puis je viendrai vous faire mes adieux. Et il sortit pour chercher le chef, qui s'écria en l'apercevant. Ah, vous voilà. Vous savez que je ne veux pas. Son ancien subordonné l'interrompit. Ce n'est pas la peine de gueuler comme ça. Monsieur Porthos, a stout man, as red as a turkey cock, was choked with bewilderment. Duroy continued, I have had enough of this crib. I made my debut this morning in journalism, where I am assured of a very good position. I have the honor to bid you good day. And he went out. He was avenged. Monsieur Pertuis, un gros homme rouge comme un coq, demeurait suffoqué de surprise. Duroy reprit. J'en ai assez de votre baraque. J'ai débuté ce matin dans le journalisme où l'on m'assure une très belle situation. J'ai l'honneur de vous saluer. Et il sortit. Il était vengé. As he promised, he went and shook hands with his old colleagues, who scarcely dared to speak to him, for fear of compromising themselves, for they had overheard his conversation with the chief, the door having remained open. Il alla, comme il l'avait annoncé, serrer la main de ses anciens collègues. Quelques-uns n'osaient point lui parler, par crainte de se compromettre, car on avait entendu sa conversation avec le chef, la porte étant restée ouverte. He found himself in the street again, with his salary in his pocket. He stood himself a substantial breakfast at a good but cheap restaurant he was acquainted with, and having again purchased the Vie Française and left it on the table, went into several shops, where he bought some trifles, solely for the sake of ordering them to be sent home, and giving his name, Georges Duroy, with the addition, I am the editor of the Vie Française. Il se retrouva dans la rue, avec ses appointements dans sa poche. Il s'offrit un déjeuner succulent dans un bon restaurant à prix modéré qu'il connaissait. Ayant acheté de nouveau la Vie Française, il la laissa sur sa table et entr'achait. Plusieurs marchands où il acheta de menus objets, rien que pour donner son nom, Georges Duroy, en ajoutant « Je suis un des rédacteurs de la Vie Française ». Then he gave the name of the street and the number, taking care to add, leave it with the doorkeeper. As he had still some time to spare, he went into the shop of a lithographer, who executed visiting cards at a moment's notice before the eyes of passers-by, and had 100, bearing his new occupation under his name, printed off while he waited. Puis il donnait son adresse en ayant soin d'ajouter « Vous laisserez chez le concierge ». Comme il avait encore du temps devant lui, il entra chez un lithographe qui exécutait des cartes de visite à la minute devant les passants et il en fit imprimer sans portant sous son nom, rédacteur à la Vie Française. Then he went to the office of the paper. Forestier received him loftily, as one receives a subordinate. Ah, here you are. Good. I have several things for you to attend to. Just wait 10 minutes. I will just finish what I am about. Puis il se rendit au journal. Forestier le reçut de haut, comme on reçoit un inférieur. Ah, te voilà. Bon, j'ai justement plusieurs choses pour toi. Attends 10 minutes, je finis d'abord ce que je fais. And he went on with a letter he was writing. At the other end of a large table a fat, bald little man, with a very pale, puffy face and a white and shining head, was writing, with his nose on the paper owing to extreme short-sightedness. Et il continua une lettre qu'il écrivait. Au bout de la grande table, un petit homme gros et chauve, à figure très pâle et très bouffie, à crâne luisant, écrivait, le nez sur le papier par suite d'une extrême myopie. Forestier said to him, I say, Saint Pan, when are you going to interview those people? At 4 o'clock. Will you take young Duroy here with you, and let him into the way of doing it? All right. Forestier lui dit, dis donc, Saint-Potin, à quelle heure vas-tu interviewer ces gens-là? À 4 heures. Tu prendras avec toi le petit Duroy, et tu lui apprendras la chose? C'est entendu.
Then, turning to his friend, Forestier added, "Have you brought the continuation of the Algerian article? The opening this morning was very successful." Duroy, taken aback, stammered, "No. I thought I should have time this afternoon. I had heaps of things to do. I was not able." Puis se tournant vers son ami, Forestier ajouta, "As-tu apporté la suite de l'article sur l'Algérie? Le début de ce matin a eu beaucoup de succès." Duroy interdit balbutia. "Non. J'ai cru avoir le temps cet après-midi. J'ai eu quantité de choses à faire. Je n'ai pas pu." The other shrugged his shoulders with a dissatisfied air. "If you are not more exact, then that you will spoil your future. Daddy Walter was reckoning on your copy. I will tell him it will be ready tomorrow. If you think you are to be paid for doing nothing, you are mistaken." L'autre haussa les épaules d'un air mécontent. "Si tu n'es pas plus exact que ça, tu vas gâter ton avenir. Le père Walter comptait sur ta copie. Je lui dirai que ce sera près-demain. Si tu crois qu'on te paiera à ne rien faire, tu te trompes." Then, after a short silence, he added, "One must strike the iron while it is hot, or the deuce is in it." Saint Potin rose, saying, "I am ready." Puis, après un court silence, il ajouta, "Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud? Que diable!" Saint Potin s'y leva. "Je suis prêt." Then Forestier, leaning back in his chair, assumed a serious attitude in order to give his instructions, and turning to Duroy, said, "This is what it is. Within the last 2 days, the Chinese general, Li Theng FAO, has arrived at the Hotel Continental, and the Raja Tapazahib Ramadareo Pali at the Hotel Bristol. You will go and interview them." Alors Forestier se renversa dans son fauteuil, prit un air grave pour donner ses instructions, et se tournant vers Duroy, "Voici. Il y a 2 jours que le général chinois Li Deng FAO est arrivé à l'hôtel Continental et le Raja Tapozaïb Ramadrao Pali à l'hôtel Bristol. To Vass, less interviewer." Turning to Saint Potin, he continued, "Don't forget the main points I told you of. Ask the general and the Raja their opinion upon the action of England in the East, their ideas upon her system of colonization and domination, and their hopes respecting the intervention of Europe, and especially of France." Se tournant vers Saint-Potin, il continua, "N'oublie pas les principales questions que je t'ai indiquées. Demande au général et au Raja leur opinion sur l'action de l'Angleterre dans l'Extrême-Orient, leurs idées sur son système de colonisation et de domination, leurs espérances au sujet de l'intervention de l'Europe et de la France en particulier." He was silent for a moment, and then added in a theatrical aside, "It will be most interesting to our readers to learn at the same time what is thought in China and India upon these matters, which so forcibly occupy public attention at this moment." Il se tut une seconde, puis ajouta avec un ton théâtral, "Pour les faits, il sera fort intéressant pour nos lecteurs d'apprendre en même temps ce qu'on pense en Chine et dans les Indes sur ces affaires qui préoccupent si fort l'opinion publique en ce moment." He continued, for the benefit of Duroy, "Watch how Saint Potin sets to work. He is a capital reporter. And try to learn the trick of pumping a man in 5 minutes." Then he gravely resumed his writing, with the evident intention of defining their relative positions, and putting his old comrade and present colleague in his proper place. Il continua, à l'intention de Duroy, "Regarde bien comment s'y prend Saint-Potin. C'est un reporter parfait, et tâche d'apprendre à délier une langue en 5 minutes." Puis il se remit gravement à écrire, avec l'intention évidente de bien marquer les distances, et de remettre à sa place son ancien camarade devenu son confrère. As soon as they had crossed the threshold, Saint Potin began to laugh, and said to Duroy, "There's a fluffer for you. He tried to fluff even us. One would really think he took us for his readers." Dès qu'ils eurent franchi la porte, Saint Potin se mit à rire et dit à Duroy, "Oh, voilà un poseur. Il fait de l'effet même sur nous. On croirait vraiment qu'il nous prend pour ses lecteurs." They reached the boulevard, and the reporter observed, "Will you have a drink?" "Certainly. It is awfully hot." They turned into a cafe and ordered cooling drinks. Saint Potin began to talk. He talked about the paper, and everyone connected with it with an abundance of astonishing details. Ils descendirent sur le boulevard, et le reporter demanda, "Veux-tu boire quelque chose?" "Mais certainement, il fait une chaleur atroce." Ils entrèrent dans un café et demandèrent des boissons fraîches. Saint-Potin se mit à parler. Il causait du journal, de tout le monde, avec une abondance de détails surprenants. The governor? A regular Jew? And you know nothing can alter a Jew.
What a breed! And he instanced some astounding traits of avariciousness peculiar to the children of Israel, economies of 10 centimes, petty bargaining, shameful reductions asked for and obtained, all the ways of a usurer and pawnbroker. Le patron, un vrai juif. Et tu sais, rien ne change un juif, c'est de race. Et il cita des traits d'avarie stupéfiants particuliers aux fils d'Israël, des économies de 10 centimes, des marchandages de pauvres hommes, des réductions honteuses demandées et obtenues, toute une mentalité d'usurier et de brocanteur. And yet with all this, a good fellow who believes in nothing and does everyone. His paper, which is governmental, Catholic, liberal, Republican, Orleanist, pay your money and take your choice, was only started to help him in his speculations on the bourse and bolster up his other schemes. At that game he is very clever, and nets millions through companies without forsooth of genuine capital. Malgré ça, bon garçon qui ne croit à rien n'est fait de tout le monde. Son journal, qui est gouvernemental, catholique, libéral, républicain, orléaniste, bonapartiste et radical, a été créé uniquement pour soutenir ses opérations de bourse et ses entreprises de toute nature. Pour ça, il est fort et il a gagné des millions avec des compagnies qui n'avaient pas 4 sous de capital réel. He went on, addressing Duroy as my dear fellow, and he says things worthy of Balzac, the old shark. Fancy, the other day I was in his room with that old Tub Norbert and that Don Quixote rival, when Montélin, our business manager, came in with his Morocco bill case, that bill case that everyone in Paris knows, under his arm. Il continuait, appelant Duroy mon vieux. Et il a des mots dignes de Balzac, ce vieux requin. Figure-toi que l'autre jour j'étais dans son cabinet avec ce vieux coffre-fort de Norbert et ce Don Quichotte de Rival, quand Montélin, notre administrateur, est entré avec sa serviette en maroquin, cette serviette que tout Paris connaît, sous le bras. Walter raised his head and asked, "What news?" Montélin answered simply, "I have just paid the 16,000 francs we owed the papermaker." The governor gave a jump, an astonishing jump. "What do you mean?" said he. "I have just paid Monsieur Privas," replied Montélin. "But you are mad." "Why?" Walter leva la tête et demanda, "Du nouveau?" Montélin répondit tranquillement, "Je viens de payer les 16 000 francs que nous devions au papetier." Le patron fit un bond fantastique. "Qu'est-ce que vous dites? J'ai payé Monsieur Privat." "Mais vous êtes fou. Pourquoi ça?" Why, he took off his spectacles and wiped them. Then he smiled with that queer smile that flits across his fat cheeks whenever he is going to say something deep or smart, and went on in a mocking and derisive tone. Why? Because we could have obtained a reduction of from 4 to 5,000 francs. Pourquoi? 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 Il ôta ses lunettes et les essuya. Puis il sourit, de ce sourire bizarre qui lui retrousse les coins de la bouche quand il va dire quelque chose de fort ou de spirituel, et il reprit, d'un ton goguenard. Pourquoi? Parce que nous pouvions obtenir une remise de 4 à 5 000 francs. Montélin replied in astonishment, "But, sir, all the accounts were correct, checked by me and passed by yourself." Then the governor, quite serious again, observed, "What a fool you are. Don't you know, Monsieur Montélin, that one should always let one's debts mount up, in order to offer a composition?" Montélin répliqua avec surprise, "Mais, monsieur, tous les comptes étaient exacts, vérifiés par moi et approuvés par vous." Alors le patron, redevenu sérieux, déclara, "Qu'est-ce que vous êtes bête? Est-ce qu'on ne sait pas, monsieur Montélin, qu'il faut toujours laisser traîner ses dettes pour pouvoir escompter?" And Saint Potin added, with a knowing shake of his head, "Isn't that worthy of Balzac?" Duroy had not read Balzac, but he replied, "By Jove, yes." Then the reporter spoke of Madame Walter, an old goose, of Norbert de Varenne, an old failure, of Rival, a copy of Fervax. Next he came to Forestier. As to him, he has been lucky in marrying his wife, that is all. Et Saint Potin ajouta, avec un hochement de tête qui disait, "Ah, est-ce du Balzac?" Duroy n'avait point du Balzac, mais il répondit, "Big, oui." Puis le reporter parla de Madame Walter, une vieille dinde, de Norbert de Varenne, un vieux raté, de Rival, une copie de Fervaques. Puis il en vint à Forestier. Quant à celui-là, il a eu de la chance d'épouser sa femme, voilà tout. Duroy asked, "What is his wife, really?" Saint Potin rubbed his hands. "Oh,
A deep one, a smart woman. She was the mistress of an old rake named Vaudrec, the Count de Vaudrec, who gave her a dowry and married her off. Duroy demanda, qu'est-ce que c'est au juste que sa femme? Saint Pothin s'y frotta les mains. Oh, une rouée, une fine mouche. C'était la maîtresse d'un vieux viveur appelé Vaudrec, le comte de Vaudrec, qui l'a doté et marié. Duroy suddenly felt a cold shiver run through him, a tingling of the nerves, a longing to smack this gabbler on the face. But he merely interrupted him by asking, "And your name is Saint Pothin?" The other replied simply enough, "No, my name is Thomas. It is in the office that they have nicknamed me Saint Pothin." Duroy sentit soudain une sueur froide lui courir dans le dos, un picotement des nerfs, une envie de gifler ce bavard. Mais il l'interrompit seulement en demandant, "Et vous vous appelez Saint-Pothin?" L'autre répondit, tranquillement, "Non, je m'appelle Thomas. C'est au journal qu'on m'a surnommé Saint-Pothin." Duroy, as he paid for the drinks, observed, "But it seems to me that time is getting on, and that we have two noble foreigners to call on." Saint Pothin began to laugh. "You are still green. So you fancy I am going to ask the Chinese and the Hindu what they think of England? As if I did not know better than themselves what they ought to think in order to please the readers of the Vie Française." Duroy, en payant les consommations, reprit, "Il me semble que l'heure avance et que nous avons deux nobles étrangers à visiter." Saint-Pothin se mit à rire. "Tu es encore naïf, toi. Alors tu t'imagines que je vais demander aux Chinois et à l'Indien ce qu'ils pensent de l'Angleterre? Comme si je ne le savais pas mieux qu'eux, ce qu'il faut qu'ils pensent pour faire plaisir aux lecteurs de la Vie française. I have already interviewed 500 of these Chinese, Persians, Hindus, Chileans, Japanese, and others. They all reply the same, according to me. I have only to take my article on the last Comer and copy it word for word. What has to be changed, though, is their appearance, their name, their title, their age, and their suite. Oh, on that point it does not do to make a mistake, for I should be snapped up sharp by the Figaro or the Gaulois. J'ai déjà interviewé 500 de ces Chinois, Persans, Hindous, Chiliens, Japonais et autres. Ils répondent tous la même chose, d'après moi. Je n'ai qu'à prendre mon article sur le dernier venu et le copier mot pour mot. Ce qu'il faut changer, par exemple, c'est leur physionomie, leur nom, leur titre, leur âge et leur suite. Oh, sur ce point-là, il ne faut pas se gourer, car je serai relevé par le Figaro ou par le Gaulois. But on these matters the hall porters at the Hotel Bristol and the Hotel Continental will put me right in 5 minutes. We will smoke a cigar as we walk there. 5 francs cab hire to charge to the paper. That is how one sets about it, my dear fellow, when one is practically inclined. Mais sur ce chapitre-là, les concierges de l'Hôtel Bristol et de l'Hôtel Continental vont me renseigner en 5 minutes. Nous irons fumer un cigare. En nous promenant là-bas. 5 francs de voiture à mettre sur la note du journal. Voilà comment on s'y prend, mon vieux, quand on est pratique. It must be worth something decent to be a reporter under these circumstances, said Duroy. The journalist replied mysteriously, "Yes, but nothing pays so well as paragraphs, on account of the veiled advertisements." Ça doit rapporter gros d'être reporter dans ces conditions-là, dit Duroy. Le journaliste répondit d'un air mystérieux, "Oui, mais rien ne paie autant que les échos, à cause de la publicité déguisée." They had got up and were passing down the boulevards towards the Madeleine. Saint Pothin suddenly observed to his companion, "You know, if you have anything else to do, I shall not need you in any way." Duroy shook hands and left him. Il s'était levé et descendait les boulevards vers la Madeleine. Saint-Pothin dit soudain à son compagnon, "Tu sais, si tu as quelque chose à faire, je n'ai besoin de toi en aucune façon." Duroy lui serra la main et le quitta. The notion of the article to be written that evening worried him, and he began to think. He stored his mind with ideas, reflections, opinions, and anecdotes as he walked along, and went as far as the end of the Avenue des Champs-Élysées, where only a few strollers were to be seen, the heat having caused Paris to be evacuated. L'idée de l'article à faire le soir l'inquiétait, et il se mit à réfléchir. Il emmagasina des idées, des réflexions, des jugements, des anecdotes, tout en marchant, et il s'en alla jusqu'au bout de l'avenue des Champs-Élysées, où l'on ne voyait que de rares promeneurs, la chaleur ayant vidé Paris.
Having dined at a wine shop near the Arc de Triomphe, he walked slowly home along the outer boulevards and sat down at his table to work. But as soon as he had the sheet of blank paper before his eyes, all the materials that he had accumulated fled from his mind, as though his brain had evaporated. Ayant dîné dans un marchand de vin près de l'Arc de Triomphe, il revint lentement chez lui par les boulevards extérieurs et s'assit à sa table pour travailler. Mais dès qu'il eut devant les yeux la feuille de papier blanc, tout ce qu'il avait amassé s'envola de sa mémoire comme si son cerveau se fût évaporé. He tried to seize on fragments of his recollections and to retain them, but they escaped him as fast as he laid hold of them, or else they rushed on him altogether pell-mell, and he did not know how to clothe and present them, nor which one to begin with. Il essayait de ressaisir des bribes de ses souvenirs et de les fixer, mais elles lui échappaient aussitôt saisies, ou bien elles se précipitaient pêle-mêle, et il ne savait comment les vêtir, les présenter, par laquelle commencer. After an hour of attempts and 5 sheets of paper blackened by opening phrases that had no continuation, he said to himself, I am not yet well enough up in the business. I must have another lesson. And all at once the prospect of another morning's work with Madame Forestier, the hope of another long and intimate tête-à-tête so cordial and so pleasant, made him quiver with desire. Après une heure d'effort et 5 pages noircies de phrases commanditées sans suite, il se dit, je ne suis pas encore assez dans le mouvement. Il faut que je prenne une nouvelle leçon. Et tout d'un coup, la perspective d'une nouvelle matinée de travail avec Madame Forestier, l'espoir de ce long et cordial tête-à-tête si doux, le fit frémir de désir. He went to bed in a hurry, almost afraid now of setting to work again and succeeding all at once. He did not get up the next day till somewhat late, putting off and tasting in advance the pleasure of this visit. It was past 10 when he rang his friend's bell. Il se coucha vite, presque effrayé maintenant de se remettre au travail et de réussir tout d'un coup. Il ne se leva le lendemain qu'assez tard, retardant et savourant d'avance le plaisir de cette visite. Il était plus de 10 heures quand il sonna chez son ami. The manservant replied, Master is engaged at his work. Duroy had not thought that the husband might be at home. He insisted, however, saying, Tell him that I have called on a matter requiring immediate attention. Le domestique répondit, Monsieur travaille. Duroy n'avait point songé que le mari pouvait être chez lui. Il insista cependant, Dites-lui que je viens pour une affaire très pressante. After waiting 5 minutes, he was shown into the study in which he had passed such a pleasant morning. In the chair he had occupied, Forestier was now seated writing, in a dressing gown and slippers and with a little Scotch bonnet on his head, while his wife, in the same white gown, leant against the mantelpiece and dictated, cigarette in mouth. Au bout de 5 minutes, on l'introduisit dans le cabinet où il avait passé une si bonne matinée. À la place qu'il avait occupée, Forestier écrivait maintenant, vêtu d'une robe de chambre et chaussé de pantoufles, un petit bonnet grec sur la tête, tandis que sa femme, appuyée contre la cheminée, et vêtue de la même robe blanche, dictait, une cigarette à la bouche. Duroy, halting on the threshold, murmured, I really beg your pardon. I am afraid I am disturbing you. His friend, turning his face towards him, an angry face, too, growled, What is it you want now? Be quick, we are pressed for time. Duroy s'arrêta sur le seuil, en murmurant, Je vous demande bien pardon, je crains de vous déranger. Son ami, se tournant vers lui, et le visage irrité, gronda, Qu'est-ce que tu veux encore? Dépêche-toi, nous sommes pressés. The intruder, taken back, stammered, It is nothing, I beg your pardon. But Forestier, growing angry, exclaimed, Come, hang it all, don't waste time about it. You have not forced your way in just for the sake of wishing us good morning, I suppose? L'autre, intimidé, balbutia, Non. C'est que, je vous demande pardon. Mais Forestier se fâcha, Voyons, sacré bleu. Ni mais pas de manière. Tu n'as pas crocheté ma porte pour me dire bonjour, je suppose. Then Duroy, greatly perturbed, made up his mind. No, you see, the fact is I can't quite manage my article, and you were so kind last time that I hoped that I ventured to come. Forestier cut him short. You have a pretty cheek. So you think I am going to do your work, and that all you have to do is to call on the cashier at the end of the month to draw your screw? No, that is too good. Alors Duroy, fort troublé, se décida. Non. C'est que, voilà. Je n'arrive pas à faire mon article. Et vous avez été si aimable la dernière fois.
Que j'ai espéré. Que j'ai osé venir. Forestier lui coupa la parole. Tu as un toupet du tonnerre. Alors tu t'imagines que je vais faire ta besogne et qu'il te suffira d'aller toucher à la caisse à la fin du mois? Non, par exemple. The young woman went on smoking, without saying a word, smiling with a vague smile, which seemed like an amiable mask, concealing the irony of her thoughts. Duroy, colored up, stammered. Excuse me, I fancied, I thought. Then suddenly, and in a clear voice, he went on, I beg your pardon 1,000 times, madam, while again thanking you most sincerely for the charming article you produced for me yesterday. La jeune femme continuait à fumer sans dire un mot, souriant toujours d'un vague sourire qui semblait un masque aimable posé sur l'ironie de sa pensée. Et Duroy, rougissant, balbutia. Excusez-moi. J'avais cru. J'avais pensé. Puis tout à coup, d'une voix nette, il ajouta, je vous demande 1000 fois pardon, madame, et je vous remercie encore de l'article charmant que vous avez fait pour moi hier. He bowed, remarked to Charles, I shall be at the office at 3, and went out. He walked home rapidly, grumbling, well, I will do it all alone, and they shall see. Scarcely had he gotten then, excited by anger, he began to write. Il salua, dit à Charles, je serai au journal à 3 heures, et il sortit. Il rentra rapidement chez lui en grondant. Eh bien, je vais la faire tout seul, et on verra. À peine entré, il se mit à écrire, poussé par la colère. He continued the adventure began by Madame Forestier, heaping up details of catch-penny romance, surprising incidents, and inflated descriptions, with the style of a schoolboy and the phraseology of the baroque room. Within an hour, he had finished an article, which was a chaos of nonsense, and took it. With every assurance to the Vie Française. Il continua l'aventure commencée par Madame Forestier, accumulant les détails de romans feuilletons, les péripéties surprenantes et les descriptions empoulées, avec une manière d'écolier et des tournures de caserne. En 1 heure, il eut terminé un article qui était un chaos d'ineptie, et il l'apporta tout confiant à la Vie Française. The first person he met was Saint Potin, who, grasping his hand with the energy of an accomplice, said, You have read my interview with the Chinese and the Hindu? Isn't it funny? It has amused everyone, and I did not even get a glimpse of them. La première personne qu'il rencontra fut Saint Potin qui, lui saisissant les mains avec l'énergie d'un complice, lui dit, Avez-vous lu mon interview du Chinois et de l'Hindou? C'est drôle, n'est-ce pas? Ça a beaucoup amusé tout le monde. Et je ne les ai seulement pas vus. Duroy, who had not read anything, at once took up the paper and ran his eye over a long article headed, India and China, while the reporter pointed out the most interesting passages. Forestier came in puffing, in a hurry, with a busy air saying, Good, I want both of you. Duroy, qui n'avait rien lu, prit aussitôt le journal et parcourut un long article intitulé « Les Indes et la Chine », pendant que le reporter lui désignait les passages les plus drôles. Forestier entra, essoufflé, pressé, l'air affairé. Bon, il me faut tous les deux. And he mentioned a number of items of political information that would have to be obtained that very afternoon. Duroy held out his article. Here is the continuation about Algeria. Very good. Hand it over, and I will give it to the governor. That was all. Et il indiqua une série d'informations politiques qu'il fallait prendre dans l'après-midi même. Duroy tendit son article. Voici la suite sur l'Algérie. Très bien, donnez, je remettrai au patron. Ce fut tout. Saint Potin led away his new colleague, and when they were in the passage, he said to him, Have you seen the cashier? No, why? Why? To draw your money. You see, you should always draw a month in advance. One never knows what may happen. Saint Potin entraîna son nouveau confrère, et quand ils furent dans le couloir, il lui dit, Avez-vous vu le caissier? Non. Pourquoi? Pourquoi? Pour toucher. Il faut toujours toucher d'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver. But I ask for nothing better. I will introduce you to the cashier. He will make no difficulty about it. They pay up well here. Duroy went and drew his 200 francs, with 28 more for his article of the day before, which, added to what remained of his salary from the railway company, gave him 340 francs in his pocket. Mais, je ne demande pas mieux. Je vais vous présenter au caissier. Il ne fera aucune difficulté. Ici, on paie bien. Duroy alla toucher ses 200 francs, plus 28 francs pour son article de la veille,
ce qui, joint au reste de ses appointements du chemin de fer, lui faisait 340 francs en poche. He had never owned such a sum, and thought himself possessed of wealth for an indefinite period. St. Potton then took him to have a gossip in the offices of 4 or 5 rival papers, hoping that the news he was entrusted to obtain had already been gleaned by others, and that he should be able to draw it out of them, thanks to the flow and artfulness of his conversation. Il n'avait jamais possédé pareille somme, et il se crut riche pour une période indéfinie. Saint-Potin l'emmena alors bavarder dans les bureaux de 4 ou 5 journaux concurrents, espérant que les nouvelles dont il était chargé avaient déjà été recueillies par d'autres et qu'il pourrait les pêcher, grâce au tour et à l'adresse de sa conversation. When evening had come, Duroy, who had nothing more to do, thought of going again to the Folies Bergères, and putting a bold face on. He went up to the box office. I am Georges Duroy, on the staff of the Vie Française. I came here the other day with Monsieur Forestier, who promised me to see about my being put on the free list. I do not know whether he has thought of it. Le soir venu, Duroy, qui n'avait plus rien à faire, songea à retourner aux Folies Bergères et, crânement, il se présenta au contrôle. Je suis Georges Duroy, rédacteur à la Vie Française. Je suis venu l'autre jour avec Monsieur Forestier, qui m'avait promis de s'occuper de me faire inscrire sur la liste. Je ne sais si ça a été fait. The list was referred to. His name was not entered. However, the box office keeper, a very affable man, at once said, "Pray, go in all the same, sir, and write yourself to the manager, who, I am sure, will pay attention to your letter." On consulta. Son nom ne s'y trouvait pas. Cependant le contrôleur, homme très aimable, dit aussitôt, entrez donc tout de même, monsieur, et écrivez vous-même au directeur qui, certainement, aura égard à votre demande. He went in, and almost immediately met Rachel, the woman he had gone off with the first evening. She came up to him, saying, "Good evening, Ducky. Are you quite well?" "Very well, thanks, and you?" "I am all right. Do you know, I have dreamed of you twice since last time." Il entra, et rencontra presque aussitôt Rachel, la fille qu'il avait suivie le premier soir. Elle vint à lui. "Bonjour, chérie. Tu vas bien? Très bien, merci. Et toi?" "Moi. Ça va, tu sais. J'ai rêvé de toi 2 fois depuis l'autre nuit." Duroy smiled, feeling flattered. "Ah, and what does that mean?" "It means that you please me, you old dear, and that we will begin again whenever you please. Today, if you like." "Yes, I am quite willing." Duroy sourit, flatté. "Ah, et qu'est-ce que ça signifie?" "Ça signifie que tu m'as plu, mon chat, et que nous recommencerons quand tu voudras. Aujourd'hui, si tu veux." "Oui, je veux bien." Good, but, he hesitated, a little ashamed of what he was going to do. "The fact is that this time I have not a penny. I have just come from the club, where I have dropped everything." She looked him full in the eyes, scenting a lie, with the instinct and habit of a girl accustomed to the tricks and bargainings of men, and remarked, "Bosh. That is not a nice sort of thing to try on me." "Bon, mais..." Il hésitait, un peu honteux de ce qu'il allait faire. "C'est que cette fois je n'ai pas le sou. Je sors du cercle où j'ai tout laissé." Elle le regarda bien en face, flairant le mensonge de son instinct et de son habitude de fille accoutumée aux défaites et au marchandage des hommes. Blague. Ça, c'est pas gentil de me dire ça. He smiled in an embarrassed way. "If you'll take 10 francs, it is all I have left." She murmured, with the disinterestedness of a courtesan gratifying fancy, "What you please, my lady. I only want you." Il sourit d'un air gêné. "Si tu veux prendre 10 francs, c'est tout ce qui me reste." Elle murmura, avec le désintéressement d'une fille qui satisfait un caprice, "Comme tu voudras, mon chat, je ne veux que te faire plaisir." And lifting her charming eyes towards the young man's mustache, she took his arm and leant lovingly upon it. "Let us go, and have a grenadine first of all," she remarked. "And then we will take a stroll together. I should like to go to the opera, like this, with you, to show you off. And we will go home early, eh?" Et levant vers la moustache du jeune homme ses yeux câlins, elle prit son bras et s'appuya contre lui tendrement. "Allons d'abord prendre une grenadine," dit-elle. "Et puis nous nous promènerons. J'aimerais aller à l'opéra, comme ça, avec toi, pour me faire voir. Et puis nous rentrerons de bonne heure, veux-tu?" He lay late at this girl's place. It was broad day when he left,
and the notion occurred to him to buy the Vie Française. He opened the paper with feverish hand. His article was not there, and he stood on the footpath, anxiously running his eye down the printed columns with the hope of at length finding what he was in search of. Il coucha chez cette fille. Il faisait grand jour quand il sortit, et l'idée lui vint d'acheter la Vie Française. Il ouvrit le journal d'une main fiévreuse. Son article n'y était pas, et il demeura debout sur le trottoir, parcourant anxieusement les colonnes imprimées avec l'espoir de trouver enfin ce qu'il cherchait. A weight suddenly oppressed his heart, for after the fatigue of a night of love, this vexation came upon him with the weight of a disaster. He reached home and went to sleep in his clothes on the bed. Un poids, soudain, lui oppressa le cœur, car après la fatigue de cette nuit d'amour, ce mécompte l'atteignait comme un malheur. Il rentra chez lui et s'endormit tout habillé sur son lit. Entering the office some hours later, he went on to see Monsieur Walter. I was surprised at not seeing my second article on Algeria in the paper this morning, sir, said he. The manager raised his head and replied in a dry tone, I gave it to your friend Forestier, and asked him to read it through. He did not think it up to the mark. You must rewrite it. En entrant au journal, quelques heures plus tard, il se présenta chez Monsieur Walter. J'ai été surpris, monsieur, de ne pas voir dans le journal ce matin mon second article sur l'Algérie. Le directeur leva la tête et répondit d'un ton sec. Je l'ai donné à votre ami Forestier en le priant de l'examiner. Il ne l'a pas jugé à la hauteur, il faut le refaire. Duroy, in a rage, went out without saying a word, and abruptly entering his old comrade's room, said, Why didn't you let my article go in this morning? The journalist was smoking a cigarette with his back almost on the seat of his armchair and his feet on the table, his heels soiling an article already commenced. Duroy, furieux, sortit sans dire un mot, et entrant brusquement chez son ancien camarade. Pourquoi n'as-tu pas laissé passer mon article, ce matin? Le journaliste fumait une cigarette en se renversant sur le dos de son fauteuil, les pieds sur sa table, les talons salissant un article commencé. He said slowly, in a bored and distant voice, as though speaking from the depths of a hole, the governor thought it poor, and told me to give it back to you to do over again. There it is. And he pointed out the slips flattened out under a paperweight. Il dit lentement, d'une voix ennuyée et lointaine, comme s'il parlait du fond d'un trou. Le patron l'a trouvé mauvais et m'a chargé de te le rendre pour le refaire. Tiens, le voilà. Et il désigna les feuilles pliées sous un presse-papier. Duroy, abashed, could find nothing to say in reply, and as he was putting his prose into his pocket, Forestier went on. Today, you must first of all go to the prefecture. And he proceeded to give a list of business errands and items of news to be attended to. Duroy, interdit, ne trouvait rien à répondre, et comme il mettait sa prose dans sa poche, Forestier reprit. Aujourd'hui, il faut d'abord que tu ailles à la préfecture. Et il énuméra une série de courses et de nouvelles à chercher. Duroy went off, without having been able to find the cutting remark he wanted to. He brought back his article the next day. It was returned to him again. Having rewritten it a third time, and finding it still refused, he understood that he was trying to go ahead too fast, and that Forestier's hand alone could help him on his way. Duroy s'en alla sans avoir pu trouver la réplique qu'il voulait. Il rapporta son article le lendemain. Il lui fut encore rendu. L'ayant refait une troisième fois et se le voyant refuser de nouveau, il comprit qu'il voulait aller trop vite, et que la main de Forestier, seule, pouvait l'aider. He did not therefore say anything more about the recollections of a chasseur de fric, promising himself to be supple and cunning since it was needful, and while awaiting something better, to zealously discharge his duties as a reporter. Il ne parla donc plus des souvenirs d'un chasseur d'Afrique, se promettant d'être souple et rusé, puisqu'il le fallait, et, en attendant mieux, de remplir exactement ses fonctions de reporter. He learned to know the way behind the scenes in theatrical and political life, the waiting rooms of statesmen and the lobby of the Chamber of Deputies, the important countenances of permanent secretaries, and the grim looks of sleepy ushers. Il apprit à connaître les dessous de la politique, les couloirs des théâtres et des ministères, les antichambres des hommes d'État et la physionomie des chefs de bureau. Il eut des relations continuelles avec des ministres, des concierges, des généraux, des agents de police, des princes, des souteneurs, des courtisanes, des ambassadeurs, des évêques, des proxénètes, des aventuriers, des mondains,
des tripoteurs de cartes et des cochers de fiacre. He had continual relations with ministers, doorkeepers, generals, police agents, princes, bullies, courtesans, ambassadors, bishops, panders, adventurers, men of fashion, card sharpers, cab drivers, waiters, and many others, having become the interested yet indifferent friend of all these, confounding them together in his estimation, measuring them with the same measure, judging them with the same eye, though having to see them every day, at every hour, without any transition, and to speak with them all on the same business of his own. Il était devenu l'ami intéressé, mais indifférent de tous ces gens, les confondant dans son estime, les mesurant à la même toise, les jugeant du même œil, à force de les voir tous les jours, à toute heure, sans transition, et de leur parler de la même besogne. He compared himself to a man who had to drink off samples of every kind of wine one after the other, and who would soon be unable to tell Chateau Margaux from Argenteuil. He became in a short time a remarkable reporter, certain of his information, artful, swift, subtle, a real fine for the paper, as was observed by Daddy Walter, who knew what newspaper men were. Il se comparait à un homme qui goûterait, les uns après les autres, des échantillons de tous les vins, et qui, bientôt, ne pourrait plus distinguer le Château Margaux du vin d'Argenteuil. Il devint, en peu de temps, un reporter remarquable sur de ces informations, rusées, rapides, subtil, une vraie trouvaille pour le journal, comme le constatait le père Walter, qui s'y connaissait en homme. However, as he got only centimes a line in addition to his monthly screw of 200 francs, and as life on the boulevards and in cafés and restaurants is costly, he never had a halfpenny, and was disgusted with his poverty. Cependant, comme il ne touchait que des centimes la ligne, en plus de ses 200 francs de traitement mensuel, et comme la vie des boulevards, des cafés et des restaurants est coûteuse, il n'avait jamais le sou et s'exaspérait de sa pauvreté. There's some knack to be got hold of, he thought, seeing some of his fellows with their pockets full of money, without ever being able to understand what secret methods they could make use of to procure this abundance. He enviously suspected unknown and suspicious transactions, services rendered, a whole system of contraband accepted and agreed to. Il y a un truc à saisir, pensait-il, en voyant certains de ses confrères avoir de l'argent plein les poches, sans jamais pouvoir comprendre quels moyens secrets ils employaient pour se procurer cette aisance. Il soupçonnait avec envie des opérations louches, des services rendus, toute une contrebande acceptée et tolérée. But it was necessary that he should penetrate the mystery, enter into the tacit partnership, make himself one with the comrades who were sharing without him. And he often thought of an evening, as he watched the trains go by from his window, of the steps he ought to take. Il fallait qu'il pénétrât le mystère, qu'il entrât dans l'association tacite, qu'il se fît des complices parmi ses confrères qui faisaient des affaires sans lui. Et il songeait souvent, le soir, en regardant passer les trains par sa fenêtre, aux moyens qu'il devrait employer. 2 months had gone by, September was at hand, and the rapid fortune which Duroy had hoped for seemed to him slow in coming. He was, above all, uneasy at the mediocrity of his position, and did not see by what path he could scale the heights on the summit of which one finds respect, power, and money. 2 mois s'étaient écoulés, septembre arrivait, et la fortune rapide espérée par Duroy lui semblait bien lente à venir. Il s'inquiétait surtout de la médiocrité de sa position, et ne voyait point par quels moyens il pourrait gravir les hauteurs au sommet desquelles on trouve la considération, le pouvoir et l'argent. He felt shut up in the mediocre calling of a reporter, so walled in as to be unable to get out of it. He was appreciated, but estimated in accordance with his position. Even Forestier, to whom he rendered 1,000 services, no longer invited him to dinner, and treated him in every way as an inferior, though still accosting him as a friend. Il se sentait enfermé dans ce métier de reporter médiocre, muré dedans, ne pouvant en sortir. On l'appréciait, mais on l'estimait selon sa condition. Forestier lui-même, à qui il rendait 1000 services, ne l'invitait plus à dîner et le traitait en tout comme un inférieur, bien qu'il le tutoyât toujours. From time to time, it is true Duroy, seizing an opportunity, got in a short article, and having acquired through his paragraphs a mastery over his pen, and a tact which was lacking to him when he wrote his second article on Algeria, no longer ran any risk of having his descriptive efforts refused. De temps en temps, il est vrai, Duroy, saisissant une occasion, plaçait un petit article, et
ayant acquis par ses échos une sûreté de plume et intacte qui lui manquait lors de son second article sur l'Algérie, il ne courait plus le risque de voir refuser ses chroniques descriptives. But from this to writing leaders according to his fancy or dealing with political questions with authority, there was as great a difference as driving in the Bois de Boulogne as a coachman, and as the owner of an equipage. That which humiliated him above everything was to see the door of society closed to him, to have no equal relations with it, not to be able to penetrate into the intimacy of its women, although several well-known actresses had occasionally received him with an interested familiarity. Mais de là à faire des articles de fond selon sa fantaisie ou à traiter les questions politiques avec autorité, il y avait autant de différences qu'entre conduire au bois de Boulogne comme cocher ou comme propriétaire d'équipage. Ce qui l'humiliait surtout, c'était de voir se fermer devant lui la porte du monde, de n'avoir point de relations égales avec lui, de ne pouvoir pénétrer dans l'intimité de ses femmes, bien que plusieurs actrices connues l'eussent reçu parfois avec une familiarité intéressée. He knew, moreover, from experience that all the sex, ladies or actresses, felt a singular attraction towards him, an instantaneous sympathy, and he experienced the impatience of a hobbled horse at not knowing those whom his future may depend on. Il savait d'ailleurs, par expérience, que toutes les femmes, dames ou actrices, éprouvaient pour lui une attraction singulière, une sympathie subite, et il ressentait l'impatience d'un cheval entravé à ne point connaître celle dont pouvait dépendre son avenir. He had often thought of calling on Madame Forestier, but the recollection of their last meeting checked and humiliated him, and besides, he was awaiting an invitation to do so from her husband. Then the recollection of Madame de Morel occurred to him, and recalling that she had asked him to come and see her, he called one afternoon when he had nothing to do. Il avait souvent songé à aller voir Madame Forestier, mais le souvenir de leur dernière entrevue l'arrêtait et l'humiliait, et puis il attendait qu'elle l'invitât par son mari. Le souvenir de Madame de Marelle lui revint alors, et se rappelant qu'elle l'avait prié de venir la voir, il se présenta chez elle, un après-midi qu'il n'avait rien à faire. "I'm always at home till 3 o'clock," she had said. He rang at the bell of her residence, a fourth floor in the Rue de Verneuil, at 2:30. At the sound of the bell, a servant opened the door, an untidy girl, who tied her cap strings as she replied, "Yes, Madame is at home, but I don't know whether she is up." "Je suis toujours chez moi jusqu'à 3 heures," avait-elle dit. Il sonna, vers 2:30, à la porte de son appartement, situé au 4e étage de la rue de Verneuil. Au bruit du timbre, une bonne vint ouvrir, une fillette mal peignée qui nouait ses cordons de bonnet en répondant, "Oui, Madame y est, mais je ne sais pas si elle est levée." And she pushed open the drawing-room door, which was ajar. Duroy went in. The room was fairly large, scantily furnished and neglected-looking. The chairs, worn and old, were arranged along the walls, as placed by the servant, for there was nothing to reveal the tasty care of the woman who loves her home. Et elle poussa la porte du salon entr'ouverte. Duroy entra. La pièce était assez vaste, peu meublée et d'aspect négligé. Les sièges, fatigués et vieux, s'alignaient le long des murs selon l'ordonnance de la domestique, car rien ne révélait les soins d'une femme qui aime sa demeure. For in different pictures, representing a boat on a stream, a ship at sea, a mill on a plain, and a woodcutter in a wood, hung in the center of the four walls by cords of unequal length, and all four on one side. It could be divined that they had been dangling, thus askew ever, so long, before indifferent eyes. 4 méchants tableaux, représentant une barque sur une rivière, un navire en mer, un moulin dans une plaine et un bûcheron dans un bois, pendaient au milieu des 4 murs par des cordons de longueur inégale et tous de travers. On devinait qu'ils étaient ainsi accrochés depuis longtemps devant des yeux indifférents. Duroy sat down immediately. He waited a long time. Then a door opened, and Madame de Morel hastened in, wearing a Japanese morning gown of rose-colored silk embroidered with yellow landscapes, blue flowers, and white birds. "Fancy! I was still in bed," she exclaimed. "How good of you to come and see me. I had made up my mind that you had forgotten me." Duroy s'assit aussitôt. Il attendit longtemps. Puis une porte s'ouvrit, et Madame de Marelle accourut, en peignoir japonais de soie rose brodé de paysages d'or, de fleurs bleues et d'oiseaux blancs. "Figurez-vous que j'étais encore couchée," s'écria-t-elle. "Comme c'est gentil d'être venu me voir. J'avais bien décidé que vous m'aviez oublié." She held out both her hands with a delighted air, and Duroy,
whom the commonplace appearance of the room had put at his ease, kissed one, as he had seen Norbert de Varenne do. She begged him to sit down, and then scanning him from head to foot, said, "How you have altered! You have improved in looks. Paris has done you good. Come, tell me the news." Elle lui tendit ses deux mains avec un air ravi, et Duroy, que l'aspect bourgeois de l'appartement rassurait, baisa l'une d'elles, comme il avait vu faire à Norbert de Varenne. Elle le pria de s'asseoir, puis le regardant de la tête aux pieds. Comme vous voilà changé. Vous avez embelli. Paris vous a fait du bien. Allons, racontez-moi des nouvelles. And they began to gossip at once, as if they had been old acquaintances, feeling an instantaneous familiarity spring up between them, feeling one of those mutual currents of confidence, intimacy, and affection, which, in 5 minutes, make two beings of the same breed and character good friends. Et il se mit à bavarder tout de suite comme s'ils s'étaient connus depuis 10 ans, sentant naître entre eux une de ces familiarités subites, un de ces courants de confiance, d'intimité et d'affection qui, en 5 minutes, font de deux êtres de même race et de même tournure d'esprit des amis sincères. Suddenly, Madame de Morel exclaimed in astonishment, "It is funny how I get on with you. It seems to me as though I had known you for 10 years. We shall become good friends, no doubt. Would you like it?" He answered, "Certainly," with a smile which said still more. Tout à coup Madame de Marelle s'écria avec étonnement, "C'est drôle comme je me trouve bien avec vous. Il me semble que je vous connais depuis 10 ans. Nous deviendrons de bons amis, n'est-ce pas? Voulez-vous?" Il répondit, "Certainement," avec un sourire qui en disait plus encore. He thought her very tempting in her soft and bright-hued gown, less refined and delicate than the other in her white one, but more exciting and spicy. When he was beside Madame Forestier, with her continual and gracious smile which attracted and checked at the same time, which seemed to say, "You please me, and also take care," and of which the real meaning was never clear, he felt above all the wish to lie down at her feet, or to kiss the lace bordering of her bodice, and slowly inhale the warm and perfumed atmosphere that must issue from it. Il la trouvait fort désirable dans ce costume souple et brillant, moins fine et moins délicate que l'autre en sa robe blanche, mais plus excitante et plus poivrée. Auprès de Madame Forestier, avec son sourire constant et gracieux qui attirait et arrêtait en même temps, qui semblait dire « Vous me plaisez aussi, prenez garde », et dont on ne savait jamais le sens vrai, il éprouvait surtout le désir de se coucher à ses pieds ou de baiser les dentelles de son corsage et d'aspirer lentement l'air chaud et parfumé qui devait sortir de là. With Madame de Morel he felt within him a more definite, a more brutal desire, a desire that made his fingers quiver in presence of the rounded outlines of the light silk. She went on talking, scattering in each phrase that ready wit of which she had acquired the habit, just as a workman acquires the knack needed to accomplish a task reputed difficult, and at which other folk are astonished. Auprès de Madame de Marelle, il ressentait en lui un désir plus précis, plus brutal, un désir qui frémissait dans ses mains à la vue des contours soulevés de la soie légère. Elle continuait à parler, versant dans chaque phrase cette grâce facile dont elle avait pris l'habitude comme l'ouvrier prend le tour de main nécessaire à l'accomplissement de sa besogne réputée difficile. He listened thinking, "All this is worth remembering. A man could write charming articles of Paris gossip by getting her to chat over the events of the day." Someone tapped softly, very softly, at the door by which she had entered, and she called out, "You can come in, pet." Il écoutait, pensant, tout cela vaut la peine d'être retenu. On ferait de charmants échos parisiens en causant avec elle des événements du jour. On frappa doucement, très doucement à la porte par où elle était entrée, et elle cria, "Entre, chérie." Her little girl made her appearance, walked straight up to Duroy, and held out her hand to him. The astonished mother murmured, "But this is a complete conquest. I no longer recognize her." The young fellow, having kissed the child, made her sit down beside him, and with a serious manner asked her pleasant questions as to what she had been doing since they last met. Sa fillette parut, marcha droit vers Duroy et lui tendit la main. La mère étonnée murmura, "Mais c'est une conquête complète. Je ne la reconnais plus." Le jeune homme, ayant embrassé l'enfant, la fit asseoir près de lui et d'un ton grave lui posa des questions aimables sur ce qu'elle avait fait depuis leur dernière rencontre. She replied, in her little flute-like voice, with her grave and grown-up air. The clock struck 3, and the journalist arose. "Come often," said Madame de Morel, "and we will chat as we have done today. It will always give me pleasure."
But how is it one no longer sees you at the Forestier's? Elle répondit de sa petite voix de flûte avec son air sérieux de grande personne. La pendule sonna 3 heures, le journaliste se leva. Venez souvent, dit Madame de Marelle, nous causerons comme aujourd'hui. Cela me fera toujours plaisir. Mais comment se fait-il qu'on ne vous voit plus chez les forestiers? He replied, Oh, for no reason. I have been very busy. I hope to meet you there again one of these days. He went out, his heart full of hope, though without knowing why. He did not speak to Forestier of this visit. But he retained the recollection of it the following days, and more than the recollection, a sensation of the unreal yet persistent presence of this woman. Il répondit, Oh, pour rien. J'ai été très occupé. J'espère bien vous y rencontrer bientôt. Il partit, le cœur plein d'espoir, sans savoir pourquoi. Il ne parla point de cette visite à Forestier. Mais il en garda le souvenir les jours suivants, et plus que le souvenir, une sensation de présence irréelle et persistante de cette femme. It seemed to him that he had carried away something of her, the reflection of her form in his eyes, and the smack of her moral self in his heart. He remained under the haunted influence of her image, as it happens sometimes when we have passed pleasant hours with someone. He paid a second visit a few days later. Il lui semblait qu'il avait emporté quelque chose d'elle, le reflet de sa personne dans ses yeux et la saveur de son être moral dans son cœur. Il demeurait hanté par son image, comme il arrive parfois quand on a passé des heures charmantes auprès d'un être. Il fit une seconde visite quelques jours plus tard. The maid ushered him into the drawing room, and Laurine at once appeared. She held out no longer her hand, but her forehead, and said, Mamma has told me to request you to wait for her. She will be a quarter of an hour, because she is not dressed yet. I will keep you company. La bonne l'introduisit dans le salon, et Laurine aussitôt parut. Elle ne tendit plus sa main, mais son front, et dit, Maman m'a chargé de vous prier de l'attendre. Elle en a pour un quart d'heure, parce qu'elle n'est pas habillée. Moi, je vous tiendrai compagnie. Duroy, who was amused by the ceremonious manners of the little girl, replied, Certainly, mademoiselle. I shall be delighted to pass a quarter of an hour with you, but I warn you that for my part one am not at all serious, and that I play all day long, so I suggest a game at touch. Duroy, que les façons cérémonieuses de l'enfant amusaient, répondit, Certainement, mademoiselle. Je serai enchanté de passer un quart d'heure avec vous, mais je vous préviens que, moi, je ne suis pas du tout sérieux et que je joue toute la journée, de sorte que je vous propose une partie de chat. The girl was astonished. Then she smiled as a woman would have done at this idea, which shocked her a little as well as astonished her, and murmured, Rooms are not meant to be played in. He said, It is all the same to me. I play everywhere. Come, catch me. La fillette demeura saisie, puis elle sourit comme aurait fait une femme à cette idée qui la choquait un peu en l'étonnant, et elle murmura, Les appartements ne sont pas faits pour jouer. Il dit, Moi, ça m'est égal, je joue partout. Allons, attrapez-moi. And he began to go round the table, exciting her to pursue him, while she came after him, smiling with a species of polite condescension, and sometimes extending her hand to touch him, but without ever giving way so far as to run. Et il se mit à tourner autour de la table, l'excitant à le poursuivre, tandis qu'elle venait derrière lui, souriant d'une façon de condescendance polie et étendant parfois la main pour le toucher, mais sans jamais se décider à courir. He stopped, stooped down, and when she drew near with her little hesitating steps, sprung up in the air like a jack-in-the-box, and then bounded with a single stride to the other end of the dining room. She thought it funny, ended by laughing, and becoming aroused, began to trot after him, giving little gleeful, yet timid cries when she thought she had him. Il s'arrêtait, s'accroupissait, et quand elle s'approchait de ses petits pas hésitants, il bondissait en l'air comme un diable à ressort, puis il s'élançait d'une seule enjambée à l'autre bout de l'appartement. Elle trouvait cela drôle, finit par rire et s'animant se mit à galoper derrière lui, poussant de petits cris joyeux et timides quand elle croyait le tenir. He shifted the chairs and used them as obstacles, forcing her to go round and round one of them for a minute at a time, and then leaving that one to seize upon another. Laurine ran now, giving herself wholly up to the charm of this new game, and with flushed face, rushed forward with the bound of a delighted child at each of the flights, the tricks, the feints of her companion.
Il déplaçait les chaises, en faisait des barricades qu'elle devait tourner, la forçait à demeurer une minute entière autour d'une d'elles, puis, l'abandonnant, s'emparait d'une autre. Laurine courait maintenant, toute grisée par ce jeu nouveau, rouge, essoufflée, bondissant avec des joies d'enfant à chaque ruse, à chaque feinte, à chaque fuite de son compagnon. Suddenly, just as she thought she had got him, he seized her in his arms, and lifting her to the ceiling, exclaimed, "Touch." The delighted girl wriggled her legs to escape, and laughed with all her heart. Madame de Morel came in at that moment, and was amazed. "What, Laurine playing? You are a sorcerer, sir." Tout à coup, comme elle se croyait sûre de le prendre, il la saisit dans ses bras, l'enleva jusqu'au plafond en criant « Chat !» La fillette ravie remuait ses jambes pour s'échapper et riait de tout son cœur. Madame de Marelle entra et demeura saisie d'étonnement. « Comment? Laurine qui joue. Vous êtes un sorcier, monsieur." He put down the little girl, kissed her mother's hand, and they sat down with the child between them. They began to chat, but Laurine, usually so silent, kept talking all the while, and had to be sent to her room. She obeyed without a word, but with tears in her eyes. Il reposa l'enfant, baisa la main de la mère, et ils s'assirent, l'enfant entre eux. Il se mit à causer, mais Laurine, d'ordinaire si tranquille, parlait sans cesse maintenant, et il fallut l'envoyer dans sa chambre. Elle obéit sans dire. Un mot, mais avec des larmes dans les yeux. As soon as they were alone, Madame de Morel lowered her voice. "You do not know, but I have a grand scheme, and I have thought of you. This is it. As I dine every week at the Forestiers, I return their hospitality from time to time at some restaurant. I do not like to entertain company at home. My household is not arranged for that. And besides, I do not understand anything about domestic affairs, anything about the kitchen, anything at all. I like to live anyhow." Dès qu'ils furent seuls, Madame de Marelle baissa la voix. "Vous ne savez pas, j'ai un projet, et j'ai pensé à vous. Voici la chose. Comme je dîne toutes les semaines chez les forestiers, je leur rends de temps en temps leur politesse dans un restaurant. Moi, je n'aime pas à recevoir chez moi. Ma maison n'est pas organisée pour cela. Et puis je ne m'entends à rien, ni au ménage, ni à la cuisine, à rien. J'aime à vivre à la diable. So I entertain them now and then at a restaurant, but it is not very lively when there are only 3, and my own acquaintances scarcely go well with them. I tell you all this in order to explain a somewhat irregular invitation. You understand, do you not, that I want you to make one of us on Saturday at the Café Riche, at 7:30. You know the place. Alors je les régale de temps en temps au restaurant, mais c'est peu gai à 3, et mes connaissances à moi ne vont guère avec eux. Je vous dis tout cela pour vous expliquer une invitation un peu irrégulière. Vous comprenez, n'est-ce pas, que je voudrais vous avoir samedi au Café Riche à 7:30. Vous connaissez. He accepted with pleasure, and she went on. There will be only us 4. These little outings are very amusing to us women who are not accustomed to them. She was wearing a dark brown dress, which showed off the lines of her waist, her hips, her bosom, and her arm in a coquettishly provocative way. Il accepta avec plaisir, et elle reprit. Nous ne serons que nous 4. Ces petites parties-là nous amusent beaucoup, nous autres femmes, qui n'y sommes pas habituées. Elle portait une toilette sombre, marron, qui dessinait bien sa taille, ses hanches, sa poitrine et ses bras d'une façon coquettement provocante. Duroy felt confusedly astonished at the lack of harmony between this carefully refined elegance and her evident carelessness as regarded her dwelling. All that clothed her body, all that closely and directly touched her flesh was fine and delicate, but that which surrounded her did not matter to her. Duroy se sentait confusément surpris de la disharmonie entre le soin coquet de sa personne et son insouciance de demeure. Tout ce qui habillait son corps, tout ce qui la touchait immédiatement et de près était fin et délicat, mais ce qui l'entourait lui était indifférent. He left her, retaining, as before, the sense of her continued presence in species of hallucination of the senses. And he awaited the day of the dinner with growing impatience. Having hired, for the second time, a dress suit, his funds not yet allowing him to buy one, he arrived first at the rendezvous, a few minutes before the time. Il la quitta en gardant, comme l'autre fois, la sensation de sa présence continue dans une sorte d'hallucination des sens, et il attendit le jour du dîner avec une impatience grandissante. Ayant loué, pour la seconde fois, un habit,
Ses finances ne lui permettant pas encore d'en acheter un, il arriva le premier au rendez-vous quelques minutes avant l'heure. He was ushered up to the second story, and into a small private dining room hung with red and white, its single window opening into the boulevard. A square table, laid for four, displaying its white cloth, so shining that it seemed to be varnished, and the glasses and the silver glittered brightly in the light of the 12 candles of 2 tall candelabra. On le fit monter au premier étage, dans un petit salon tendu de rouge et de blanc, dont l'unique fenêtre ouvrait sur le boulevard. Une table carrée, préparée pour 4 personnes, montrait sa nappe éblouissante sous la clarté que jetaient 2 hauts candélabres à 12 bougies. Les cristaux et l'argenterie luisaient sur cette blancheur de neige. Without was a broad patch of light green, due to the leaves of a tree lit up by the bright light from the dining rooms. Duroy sat down in a low armchair, upholstered in red to match the hangings on the walls. The worn springs yielding beneath him caused him to feel as though sinking into a hole. Au dehors, on apercevait une large tache verte, les feuilles d'un arbre éclairées par la vive lumière des salles. Duroy s'assit sur un fauteuil bas, rouge comme les tentures, et dont les ressorts fatigués cédèrent sous lui. Il eut la sensation de s'enfoncer dans un trou. He heard throughout the huge house a confused murmur, the murmur of a large restaurant, made up of the clattering of glass and silver, the hurried steps of the waiters, deadened by the carpets in the passages, and the opening of doors letting out the sound of voices from the numerous private rooms in which people were dining. Il entendait dans toute la maison énorme un murmure confus, ce murmure des grands restaurants fait du froissement des cristaux et de l'argenterie, du bruit des pas des garçons amortis par les tapis des couloirs, du grincement des portes qui laissent échapper le son des voix de tous les cabinets où l'on dîne. Forestier came in and shook hands with him, with a cordial familiarity, which he never displayed at the offices of the Vie Française. "The ladies are coming together," said he. "These little dinners are very pleasant." Then he glanced at the table, turned a gas jet that was feebly burning completely off, closed one sash of the window on account of the draught, and chose a sheltered place for himself, with a remark, "I must be careful. I have been better for a month, and now I am queer again these last few days. I must have caught cold on Tuesday, coming out of the theater." Forestier entra et lui serra la main avec cette familiarité cordiale qu'il ne montrait jamais dans les bureaux de la vie française. "Les dames vont venir ensemble," dit-il. "Ces petits dîners sont très agréables." Puis il regarda la table, éteignit complètement un bec de gaz qui charbonnait, ferma un des volets de la fenêtre à cause du courant d'air et choisit pour lui une place abritée, en déclarant « Il faut que je me soigne beaucoup. J'ai été mieux pendant un mois et je me sens repris depuis quelques jours. J'aurais pris froid mardi en sortant du théâtre." The door was opened, and followed by a waiter. The 2 ladies appeared, veiled, muffled, reserved, with that charmingly mysterious bearing they assume in such places, where the surroundings are suspicious. As Duroy bowed to Madame Forestier, she scolded him for not having come to see her again. Then she added with a smile in the direction of her friend, "I know what it is. You prefer Madame de Morel. You can find time to visit her." La porte s'ouvrit et les 2 femmes parurent, suivies d'un garçon. Elles arrivaient voilées, enveloppées, discrètes, avec cette allure charmante et un peu mystérieuse qu'elles prennent dans ces lieux-là, où les entours sont suspects. Comme Duroy saluait Madame Forestier, elle le gronda de n'être pas revenu la voir, puis elle ajouta avec un sourire vers son ami, « Je sais bien, vous préférez Madame de Marelle, on trouve le temps d'aller chez elle. » They sat down to table, and the waiter having handed the wine card to Forestier, Madame de Morel exclaimed, "Give these gentlemen whatever they like, but for us iced champagne, the best, sweet champagne, mind, nothing else." And the man having withdrawn, she added with an excited laugh, "I'm going to get tipsy this evening. We will have a spree, a regular spree." Ils s'assirent, et le garçon ayant présenté la carte des vins à Forestier, Madame de Marelle s'écria, « Donnez à ces messieurs ce qu'ils voudront. Nous autres, nous ne buvons que du champagne glacé, le meilleur, du champagne doux, rien autre chose. » Et le garçon étant parti, elle ajouta avec un rire excité, « Je vais me griser ce soir. Nous allons faire la noce, une vraie noce. » Forestier, who did not seem to have heard, said, "Would you mind the window being closed? My chest has been rather queer the last few days." No, not at all. He pushed to the sash left open, and returned to his place with a reassured and tranquil countenance. Forestier, qui n'avait point paru entendre, dit,
Ça ne vous ferait rien de fermer la fenêtre? J'ai la poitrine un peu sensible depuis quelques jours. Mais pas du tout. Il poussa le bâton resté ouvert et revint s'asseoir avec une figure rassérénée. His wife said nothing, seemingly lost in thought, and with her eyes lowered toward the table. She smiled at the glasses with that vague smile which seemed always to promise and never to grant. The Ostend oysters were brought in, tiny and plump like little ears enclosed in shells, and melting between the tongue and the palate like salt bonbons. Sa femme ne disait rien. Songeuse, l'œil baissé vers la table, elle souriait au verre de ce sourire vague qui semblait promettre toujours et ne rien accorder jamais. On apporta les huîtres d'Ostende, mignonnes et grasses comme de petites oreilles enfermées en des coquilles, et qui fondaient entre la langue et le palais ainsi que des bonbons salés. Then, after the soup, was served a trout as rose-tinted as a young girl, and the guests began to talk. They spoke at first of a current scandal, the story of a lady of position, surprised by one of her husband's friends supping in a private room with a foreign prince. Puis, après le potage, on servit une truite rose comme une jeune fille, et les convives commencèrent à causer. On parla d'abord d'un scandale courant, l'histoire d'une femme du monde surprise soupant dans un cabinet particulier avec un prince étranger par un ami de son mari. Forestier laughed a great deal at the adventure. The two ladies declared that the indiscreet gossip was nothing less than a blackguard and a coward. Duroy was of their opinion, and loudly proclaimed that it is the duty of a man in these matters, whether he be actor, confidant, or simple spectator, to be silent as the grave. Forestier riait beaucoup de cette aventure. Les deux femmes déclaraient que le bavard indiscret était un mufle et un lâche. Duroy était de leur avis, et proclamait bien qu'il est du devoir d'un homme, en ces sortes d'affaires, qu'il soit acteur, confident ou simple témoin, d'être muet comme une tombe. He added, "How full life would be of pleasant things, if we could reckon upon the absolute discretion of one another. That which often, almost always, checks women is the fear of the secret being revealed. Come, is it not true?" he continued. "How many are there who would yield to a sudden desire, the caprice of an hour, a passing fancy? Did they not fear to pay for a short-lived and fleeting pleasure by an irremediable scandal and painful tears?" Il ajouta, "Comme la vie serait aimable et douce si nous pouvions compter sur la discrétion absolue des uns des autres. Ce qui arrête souvent les femmes, presque toujours, c'est la peur du secret éventé. Voyons, n'est-ce pas vrai?" continua-il. Combien y en a-t-il qui céderaient à un brusque désir, à un caprice de cœur subit, à une fantaisie d'amour, si elles ne craignaient de payer un bonheur court et rapide par un scandale irréparable et des larmes douloureuses? He spoke with catching conviction, as though pleading a cause, his own cause, as though he had said, "It is not with me that one would have to dread such dangers. Try me, and see." They both looked at him approvingly, holding that he spoke rightly and justly, confessing by their friendly silence that their flexible morality, as Parisians, would not have held out long before the certainty of secrecy. Il parlait avec une conviction contagieuse, comme s'il eût plaidé une cause, sa cause, comme s'il eût dit, "Ce n'est pas avec moi qu'on aurait à redouter de pareils dangers. Essayez donc." Elles le regardaient toutes deux avec approbation, trouvant qu'il parlait bien et juste, avouant par leur silence bienveillant que leur morale souple de Parisienne n'aurait pas tenu longtemps devant la certitude du secret. And Forestier, leaning back in his place on the divan, one leg bent under him, and his napkin thrust into his waistcoat, suddenly said with the satisfied laugh of a skeptic, "The deuce! Yes, they would all go in for it, if they were certain of silence. Poor husbands!" And they began to talk of love. Et Forestier, à demi couché sur le divan, une jambe repliée sous lui, la serviette glissée dans son gilet, dit tout à coup avec ce rire satisfait du sceptique, "Bigre! Oui, ils iraient tous, si on était sûr du silence. Pauvre Marie." Et on se mit à parler de l'amour. Without admitting it to be eternal, Duroy understood it as lasting, creating a bond, a tender friendship, a confidence. The union of the senses was only a seal to the union of hearts. But he was angry at the outrageous jealousies, melodramatic scenes, and unpleasantness which almost always accompany ruptures. Sans l'admettre éternel, Duroy le comprenait durable, créant entre les deux êtres un lien tendre, une sorte d'amitié confiante et douce. L'union des corps n'était que le sceau de l'union des cœurs. Mais il s'indignait des jalousies exagérées, des drames,
des scènes, des misères qui accompagnent presque toujours les ruptures. When he ceased speaking, Madame de Morel replied, "Yes, it is the only pleasant thing in life, and we often spoil it by preposterous unreasonableness." Madame Forestier, who was toying with her knife, added, "Yes, yes, it is pleasant to be loved." And she seemed to be carrying her dream further, to be thinking things that she dared not give words to. Quand il se tut, Madame de Marelle répondit, "Oui, c'est la seule chose douce de la vie, et nous la gâtons souvent par des exigences impossibles." Madame Forestier, qui jouait avec son couteau, ajouta, "Oui, oui, il est doux d'être aimé." Et elle semblait pousser plus loin sa rêverie, songer à des choses qu'elle n'osait point dire. As the first entree was slow in coming, they sipped from time to time a mouthful of champagne, and nibbled bits of crust. And the idea of love, entering into them, slowly intoxicated their souls, as the bright wine, rolling drop by drop down their throats, fired their blood and perturbed their minds. Comme le premier entremets tardait, ils buvaient de temps en temps une gorgée de champagne en grignotant des croûtons. Et l'idée de l'amour qui les pénétrait peu à peu, les grisait doucement, comme le vin clair qui coulait goutte à goutte dans leur gorge et leur chauffait le sang et leur troublait l'esprit. The waiter brought in some lamb cutlets, delicate and tender, upon a thick bed of asparagus tips. "Ah, this is good," exclaimed Forestier, and they ate slowly, savoring the delicate meat and vegetables as smooth as cream. Duroy resumed, "For my part, when I love a woman, everything else in the world disappears." He said this in a tone of conviction. On apporta des côtelettes d'agneau, tendres et fines, sur un lit épais de pointes d'asperges. "Ah, voilà qui est bon," s'écria Forestier. Ils mangèrent lentement, savourant la viande délicate et les légumes onctueux. "Comme de la crème." Duroy reprit. "Moi, quand j'aime une femme, tout disparaît du monde autour d'elle." Il dit cela d'un ton convaincu. Madame Forestier murmured, with her let-me-alone air, "There is no happiness comparable to that of the first hand-clasp when the one asks, 'Do you love me?' and the other replies, 'Yes.'" Madame de Morel, who had just tossed a fresh glass of champagne off at a draught, said gaily, as she put down her glass, "For my part, I am not so platonic." Madame Forestier murmura, de son air tranquille, "Il n'y a pas de bonheur comparable à la première pression de main, quand celle qui vous aime vous demande, 'M'aimez-vous?' et que l'autre répond, 'Oui.'" Madame de Marelle, qui venait de vider d'un trait un nouveau verre de champagne, dit gaiement, en le reposant, "Moi, je ne suis pas si platonique." And all began to smile with kindling eyes at these words. Forestier, stretched out in his seat on the divan, opened his arms, rested them on the cushions, and said in a serious tone, "This frankness does you honor, and proves that you are a practical woman. But may one ask you what is the opinion of Monsieur de Morel?" Et tout le monde se mit à sourire en la regardant, les yeux allumés. Forestier, étendu dans le divan, ouvrit les bras, les appuya sur les coussins et dit d'un ton sérieux, "Cette franchise vous honore et prouve que vous êtes une femme pratique. Mais peut-on vous demander l'opinion de M. de Marelle?" She shrugged her shoulders slightly, with infinite and prolonged disdain, and then in a decided tone remarked, "Monsieur de Morel has no opinions on this point. He only has abstentions." And the conversation, descending from the elevated theories concerning love, strayed into the flowery garden of polished blackguardism. Elle haussa légèrement les épaules, avec un dédain infini et prolongé. Puis, d'un ton décidé, M. de Marelle n'a point d'opinion sur ce sujet. Il n'a que des abstentions. Et la conversation, descendant des théories élevées sur l'amour, entra dans le jardin fleuri des polissonneries distinguées. It was the moment of clever double meanings. Veils raised by words, as petticoats are lifted by the wind, tricks of language, clever disguised audacities, sentences which reveal nude images in covered phrases, which cause the vision of all that may not be said to flit rapidly before the eye and the mind, and allow the well-bred people the enjoyment of a kind of subtle and mysterious love, a species of impure mental contact, due to the simultaneous evocation of secret, shameful, and longed-for pleasures. Ce fut lors des sous-entendus adroits, des voiles levées par les mots, comme on lève les jupes, des habiletés de langage, des audaces déguisées, de toute une casuistique d'amour malpropre. C'était l'esprit gaulois dans toute sa fleur, fait d'équivoques et de grivoiseries, où l'on peut dire les choses les plus risquées pourvu qu'elles soient enveloppées.
The roast, consisting of partridges flanked by quails, had been served, then a dish of green peas, and then a tranche of foie gras, accompanied by a curly-leaved salad, filling a salad bowl, as though with green foam. They had partaken of all these things without tasting them, without knowing, solely taken up by what they were talking of, plunged, as it were, in a bath of love. Le rôti avait paru, des perdrix flanquées de caille, puis une terrine de foie gras, puis une salade de feuilles touffues qui emplissait le saladier comme une mousse verte. Ils avaient mangé de tout cela sans s'en apercevoir, sans savoir, uniquement préoccupés de ce qu'ils disaient, plongés dans un bain d'amour. The two ladies were now going it strongly in their remarks. Madame de Morel, with a native audacity which resembled a direct provocation, and Madame Forestier with a charming reserve, a modesty in her tone, voice, smile, and bearing that underlined, while seeming to soften the bold remarks falling from her lips. Les deux femmes maintenant parlaient crûment. Madame de Marelle avec une audace native qui ressemblait à une provocation directe, et Madame Forestier avec une réserve charmante, une pudeur dans le ton, dans la voix, dans le sourire, dans tout son geste qui soulignait en semblant l'atténuer l'indécence des paroles. Forestier, leaning quite back on the cushions, laughed, drank, and ate without, leaving off, and sometimes threw in a word so risque or so crude that the ladies, somewhat shocked by its appearance, and for appearance sake, put on a little air of embarrassment that lasted 2 or 3 seconds. Forestier, tout à fait renversé sur les coussins, riait, buvait et mangeait sans cesse, et jetait parfois un mot si hardi ou si cru que les dames, un peu saisies par sa forme et pour la forme, prenaient un petit air gêné qui durait 2 ou 3 secondes. When he had given vent to something a little too coarse, he added, "You are going ahead nicely, my children. If you go on like that you will end by making fools of yourselves." Dessert came, and then coffee, and the liquors poured a yet warmer dose of commotion into the excited minds. Quand il avait lâché quelque chose d'un peu trop vif, il ajoutait, "Vous allez bien, mes enfants. Si vous continuez comme ça, vous finirez par faire des bêtises." On en vint au dessert, puis au café, et les liqueurs versèrent dans les esprits échauffés une dose plus chaude de trouble. As she had announced on sitting down to table, Madame de Morel was intoxicated, and acknowledged it in the lively and graceful rabble of a woman emphasizing, in order to amuse her guests, a very real commencement of drunkenness. Madame Forestier was silent now, perhaps out of prudence, and Duroy, feeling himself too much excited not to be in danger of compromising himself, maintained a prudent reserve. Comme elle l'avait annoncé en se mettant à table, Madame de Marelle était grise et elle l'avouait avec un laisser-aller gai et gracieux de femme qui affiche, pour amuser ses convives, un commencement d'ivresse très réel. Madame Forestier se taisait maintenant, par prudence peut-être, et Duroy, sentant qu'il s'exaltait trop pour ne pas risquer de se compromettre, gardait une réserve habile. Cigarettes were lit, and all at once Forestier began to cough. It was a terrible fit that seemed to tear his chest, and with red face and forehead damp with perspiration, he choked behind his napkin. When the fit was over he growled angrily, "These feeds are very bad for me. They are ridiculous." All his good humor had vanished before his terror of the illness that haunted his thoughts. "Let us go home," said he. On alluma des cigarettes, et tout à coup Forestier se remit à tousser. Ce fut une quinte terrible qui lui semblait déchirer la poitrine, et la face rouge, le front en sueur, il étouffait derrière sa serviette. Quand la crise fut calmée, il gronda avec colère. Ces dîners-là me font un mal affreux. C'est stupide. Toute sa bonne humeur était partie dans l'épouvante de son mal. Rentrons, dit-il. Madame de Morel rang for the waiter, and asked for the bill. It was brought almost immediately. She tried to read it, but the figures danced before her eyes, and she passed it to Duroy, saying, "Here, pay for me. I can't see. I am too tipsy." Madame de Marelle sonna le garçon et demanda l'addition. On l'apporta presque aussitôt. Elle essaya de la lire, mais les chiffres dansaient devant ses yeux et elle la passa à Duroy. "Tenez, payez pour moi? Je n'y vois plus. Je suis trop grise." And at the same time she threw him her purse. The bill amounted to 130 francs. Duroy checked it, and then handed over 2 notes and received back the change, saying in a low tone, "What shall I give a waiter?" "What you like, I do not know." He put 5 francs on the salver, and handed back the purse, saying, "Shall I see you to your door?" Et en même temps elle lui jeta sa bourse.
La note montait à 130 francs. Duroy vérifia et rendit 2 billets, puis reprit la monnaie en demandant à mi-voix « Qu'est-ce que je donne au garçon? Ce que tu voudras? Je ne sais pas. » Il mit 5 francs sur le plateau et rendit la bourse en déclarant « Faut-il vous reconduire chez vous? » Certainly. I am incapable of finding my way home. They shook hands with the forestiers, and Duroy found himself alone with Madame de Morel in a cab. He felt her close to him, so close, in this dark box, suddenly lit up for a moment by the lamps on the sidewalk. Mais certainement, je suis incapable de retrouver ma maison. Ils serrèrent la main des forestiers, et Duroy se trouva seul avec Madame de Marelle dans un fiacre. Il la sentait contre lui, si près, dans cette boîte noire, soudain éclairée par les becs de gaz du trottoir. He felt through his sleeve the warmth of her shoulder, and he could find nothing to say to her, absolutely nothing, his mind being paralyzed by the imperative desire to seize her in his arms. If I dared to, what would she do, he thought. The recollection of all the things uttered during dinner emboldened him, but the fear of scandal restrained him at the same time. Il sentait à travers sa manche la chaleur de son épaule, et il ne trouvait rien à lui dire, absolument rien, ayant l'esprit paralysé par le désir impérieux de la saisir dans ses bras. Si j'osais, que ferait-elle, pensait-il. Le souvenir de toutes les paroles échangées pendant le dîner l'enhardissait, mais la peur du scandale le retenait en même temps. Nor did she say anything either, but remained motionless in her corner. He would have thought that she was asleep, if he had not seen her eyes glitter every time that a ray of light entered the carriage. What was she thinking? He felt that he must not speak, that a word, a single word, breaking this silence would destroy his chance. Yet courage failed him, the courage needed for abrupt and brutal action. Elle ne disait rien non plus, demeurait immobile en son coin. Il aurait cru qu'elle dormait s'il n'avait vu briller ses yeux chaque fois qu'un rayon de lumière pénétrait dans la voiture. Que pensait-elle? Il sentait bien qu'il ne fallait point parler, qu'un mot, un seul mot, rompant ce silence, ruinerait ses chances, mais l'audace lui manquait, l'audace qu'il faut pour les actions brusques et brutales. All at once he felt her foot move. She had made a movement, a quick, nervous movement of impatience, perhaps of appeal. This almost imperceptible gesture caused a thrill to run through him from head to foot, and he threw himself upon her, seeking her mouth with his lips, her form with his hands. Tout à coup il sentit son pied qui remuait. Elle avait fait un mouvement brusque et nerveux d'impatience peut-être ou d'appel. Ce geste presque insaisissable lui donna de la tête aux pieds un grand frisson, et il se jeta sur elle, cherchant sa bouche avec ses lèvres et sa chair avec ses mains. But the cab having shortly stopped before the house in which she resided, Duroy, surprised, had no time to seek passionate phrases to thank her, and express his grateful love. However, stunned by what had taken place, she did not rise, she did not stir. Mais le fiacre s'étant arrêté bientôt devant la maison qu'elle habitait, Duroy, surpris, n'eut point le temps de chercher des phrases passionnées pour la remercier, pour lui dire son amour reconnaissant. Mais elle, étourdie par ce qui venait de se passer, ne se levait point, ne remuait point. Then he was afraid that the driver might suspect something, and got out first to help her to alight. At length she got out of the cab, staggering and without saying a word. He rang the bell, and as the door opened, said tremblingly, "When shall I see you again?" She murmured so softly that he scarcely heard it, "Come and lunch with me tomorrow." And she disappeared in the entry, pushed to the heavy door, which closed with a noise like that of a cannon. Alors il eut peur que le cocher ne s'aperçût de quelque chose, et il sortit le premier pour l'aider à descendre. Elle sortit du fiacre enfin, en trébuchant, sans dire un mot. Il sonna, et, comme la porte s'ouvrait, il demanda d'une voix tremblante, « Quand vous reverrai-je » Elle murmura si bas qu'il entendit à peine, « Venez déjeuner demain » et elle disparut dans l'ombre du vestibule pendant que se refermait la lourde porte avec un bruit de canon. He gave the driver 5 francs, and began to walk along with rapid and triumphant steps, and heart overflowing with joy. He had won at last a married woman, a lady. How easy and unexpected it had all been. He had fancied up till then that to assail and conquer one of these so greatly longed for beings, infinite pains, interminable expectations, a skillful siege carried on by means of gallant attentions, words of love, sighs, and gifts were needed.
Il donna 5 francs au cocher et se mit à marcher d'un pas rapide et triomphant, le cœur débordant de joie. Il l'avait donc enfin, cette femme. Une femme mariée. Une dame. Comme cela avait été facile et inattendu. Il s'était figuré jusque-là qu'il fallait, pour aborder et conquérir une de ces créatures si désirées, des soins infinis, des attentes interminables, un siège habile fait de galanterie, de paroles d'amour, de soupirs et de cadeaux. And lo, suddenly, at the faintest attack, the first whom he had encountered had yielded to him so quickly that he was stupefied at it. She was tipsy, he thought. Tomorrow it will be another story. She will meet me with tears. This notion disturbed him, but he added, well, so much the worse. Now I have her, I mean to keep her. Et voilà que soudain, à la plus légère attaque, la première qu'il eût rencontrée se livrait si vite qu'il en demeurait stupéfait. Elle était grise, pensa-t-il. Demain, ce sera autre chose. Elle me recevra en pleurant. Cette pensée l'inquiéta, puis il se dit, eh bien, tant pis. Maintenant que je la tiens, je la garde. He was somewhat agitated the next day as he ascended Madame de Morel's staircase. How would she receive him? And suppose she would not receive him at all? Suppose she had forbidden them to admit him? Suppose she had said, but no, she could not have said anything without letting the whole truth be guessed. So he was master of the situation. Il fut un peu inquiet en montant, le lendemain, l'escalier de Madame de Morel. Comment la recevrait-elle? Et si elle ne le recevait pas? Si elle avait défendu qu'on le laissât entrer? Si elle avait dit? Mais non, elle n'avait rien pu dire sans avouer, donc il était maître de la situation. The little servant opened the door. She wore her usual expression. He felt reassured, as if he had anticipated her displaying a troubled countenance, and asked, "Is your mistress quite well?" She replied, "Oh, yes, sir, the same as usual," and showed him into the drawing-room. La petite bonne vint l'ouvrir. Elle avait sa figure ordinaire. Il se sentit soulagé, comme s'il s'était attendu à voir cette fille bouleversée, et il demanda, « Madame va bien ?» Elle répondit, « Oh, oui, monsieur, comme toujours, et le fit entrer au salon. He went straight to the chimney-glass to ascertain the state of his hair and his toilet, and was arranging his necktie before it, when he saw in it the young woman watching him as she stood at the door leading from her room. He pretended not to have noticed her, and the pair looked at one another for a few moments in the glass, observing and watching before finding themselves face to face. Il alla droit à la glace pour voir l'état de ses cheveux et de sa toilette, et il arrangeait sa cravate devant elle, quand il aperçut dedans la jeune femme qui le regardait, debout derrière lui à la porte de sa chambre. Il fit semblant de ne point l'avoir vue, et ils se contemplèrent quelques secondes dans le miroir, s'observant, s'épiant avant de se trouver face à face. He turned round. She had not moved, and seemed to be waiting. He darted forward, stammering, "My darling, my darling." She opened her arms and fell upon his breast. Then, having lifted her head towards him, their lips met in a long kiss. Il se retourna. Elle n'avait point bougé et semblait attendre. Il s'élança en balbutiant, Ma chérie, ma chérie. Elle ouvrit les bras et tomba sur sa poitrine. Puis, ayant levé la tête vers lui, ils s'étreignirent en un long baiser. He thought, "It is easier than I should have imagined. It is all going on very well." And their lips separating, he smiled without saying a word, while striving to throw a world of love into his looks. She too smiled, with that smile by which women show their desire, their consent, their wish to yield themselves, and murmured, "We are alone. I have sent Laurine to lunch with one of her young friends." Il pensait, c'est plus facile que je n'aurais cru. Ça va très bien. Et leurs bouches se séparant, il sourit sans dire un mot, en tâchant de mettre dans son regard tout l'amour dont il était capable. Elle sourit aussi, de ce sourire par lequel les femmes expriment leur consentement et leur abandon, et murmura, Nous sommes seuls. J'ai envoyé Laurine déjeuner chez une petite amie. He sighed as he kissed her. Thanks, I will worship you. Then she took his arm, as if he had been her husband, to go to the sofa, on which they sat down side by side. He wanted to start a clever and attractive chat, but not being able to do so to his liking, stammered. Then you are not too angry with me? Il soupira en l'embrassant. Merci, je vous adore. Elle lui prit le bras. Comme s'il eût été son mari,
pour aller vers le canapé et ils s'assirent côte à côte. Il lui fallait commencer une causerie adroite et charmante, mais ne trouvant pas ce qu'il voulait, il balbutia. « Alors, vous ne m'en voulez pas trop. » She put her hand on his mouth, saying, "Be quiet." They sat in silence, looking into one another's eyes, with burning fingers interlaced. "How I did long for you," said he. She repeated, "Be quiet." They heard the servant arranging the table in the adjoining dining room, and he rose, saying, "I must not remain so close to you. I shall lose my head." Elle lui posa la main sur la bouche. Taisez-vous. Ils demeuraient assis l'un près de l'autre, les yeux dans les yeux, les doigts mêlés et brûlants. Comme je vous ai désiré, dit-il. Elle répéta, taisez-vous. On entendait la bonne qui arrangeait la table dans la salle voisine, et il se leva. Il ne faut pas que je reste si près de vous. Je perdrai la tête. The door opened, and the servant announced that lunch was ready. Duroy gravely offered his arm. They lunched face to face, looking at one another and constantly smiling, solely taken up by themselves, and enveloped in the sweet enchantment of a growing love. La porte s'ouvrit. Madame est servie. Et il offrit gravement son bras. Ils déjeunèrent en face l'un de l'autre, se regardant sans cesse et souriant toujours, uniquement occupés d'eux-mêmes, enveloppés dans le charme doux d'une tendresse qui commence. They ate, without knowing what. He felt a little foot, straying under the table. He took it between his own, and kept it there, squeezing it with all his might. The servant came and went, bringing and taking away the dishes with a careless air, without seeming to notice anything. Il mangeait sans savoir quoi. Il sentait un petit pied, qui se promenait sous la table. Il le prit entre les siens et le garda, le serrant de toute sa force. La bonne allait et venait, apportant et emportant les plats d'un air indifférent, sans avoir l'air de rien remarquer. When they had finished, they returned to the drawing-room, and resumed their place on the sofa, side by side. Little by little he pressed up against her, striving to take her in his arms. But she calmly repulsed him, saying, "Take care, someone may come in." Quand ils eurent fini, ils retournèrent au salon et reprirent leur place sur le canapé, côte à côte. Peu à peu il se serrait contre elle, s'efforçant de la prendre dans ses bras. Mais elle le repoussait tranquillement. Prenez garde, on peut entrer. He murmured, "When can I see you quite alone, to tell you how I love you?" She leant over towards him and whispered, "I will come and pay you a visit one of these days." He felt himself redden. You know, my place is very small." She smiled. "That does not matter. It is you I shall call to see, and not your rooms." Il murmura, "Quand pourrais-je vous voir bien seul pour vous dire comme je vous aime?" Elle se pencha vers lui et murmura, "J'irai vous faire une visite un de ces jours." Il sentit qu'il rougissait. Vous savez. Chez moi, c'est très modeste." Elle sourit. "Ça ne fait rien. C'est vous que j'irai voir et non votre appartement." Then he pressed her to know when she would come. She named a day in the latter half of the week. He begged of her to advance the date in broken sentences, playing with and squeezing her hands, with glittering eyes and flushed face, heated and torn by desire, that imperious desire which follows tête-à-tête repasts. Alors il la pressa pour savoir quand elle viendrait. Elle fixa un jour de la fin de la semaine. Il la supplia de hâter cette date, par phrases entrecoupées, en lui serrant et maniant les mains, les yeux brillants, le visage enfiévré par le désir qui le harcelait, ce désir impérieux qui suit les repas d'amoureux. She was amazed to see him implore her with such ardor, and yielded a day from time to time. But he kept repeating, "Tomorrow, only say tomorrow." She consented at length. Yes, tomorrow, at 5 o'clock. He gave a long sigh of joy, and they then chatted almost quietly, with an air of intimacy, as though they had known one another 20 years. Elle s'étonnait de le voir supplier avec tant d'ardeur et cédait de temps en temps un jour. Mais il répétait, "Demain, dites seulement demain." Elle y consentit enfin, "Oui, demain, 5 heures." Il poussa un long soupir de bonheur et ils causèrent alors presque tranquillement, avec des airs d'intimité, comme s'ils se fussent connus depuis 20 ans. The sound of the door-bell made them start, and with a bound they separated to a distance. She murmured, "It must be Laurine." The child made her appearance, stopped short in amazement, and then ran to Duroy, clapping her hands with pleasure at seeing him, and exclaiming, "Ah,
pretty boy. Le bruit de la sonnette les fit tressaillir et d'une secousse ils s'écartèrent l'un de l'autre. Elle murmura, ce doit être Laurine. L'enfant parut, s'arrêta saisi, puis courut vers Duroy en battant des mains, ravi de le voir, et cria, oh, Bel Ami. Madame de Morel began to laugh. What? Pretty boy. Laurine has baptized you. It's a nice little nickname for you, and I will call you Pretty Boy, too. He had taken a little girl on his knee, and he had to play with her at all the games he had taught her. Madame de Morel se mit à rire. Comment? Bel Ami. Laurine vous a baptisé. Voilà un gentil petit nom d'amitié, et je vous appellerai Bel Ami, moi aussi. Il avait pris l'enfant sur ses genoux, et il dut jouer avec elle à tous les jeux qu'il lui avait appris. He rose to take his leave at 20 minutes, to 3 to go to the office of the paper, and on the staircase, through the half-closed door, he still whispered, tomorrow at 5. She answered yes, with a smile and disappeared. Il se leva pour partir à 3h moins 20 afin de se rendre au journal, et sur l'escalier, par la porte entrebâillée, il murmura encore, demain, 5 heures. Elle répondit oui d'un sourire et disparut. As soon as he had got through his day's work, he speculated how he should arrange his room to receive his mistress, and hide as far as possible the poverty of the place. He was struck by the idea of pinning a lot of Japanese trifles on the walls, and he bought for 5 francs quite a collection of little fans and screens, with which he hid the most obvious of the marks on the wallpaper. Dès qu'il eut fini sa besogne, il songea au moyen d'arranger sa chambre pour recevoir sa maîtresse et cacher autant que possible la pauvreté du logis. Il eut l'idée de coller de petits bibelots japonais sur les murs, et il acheta pour 5 francs tout un assortiment de petits éventails et d'écrans qu'il fixa avec des épingles aux endroits les plus défraîchis du papier. He pasted on the window panes transparent pictures representing boats floating down rivers, flocks of birds flying across rosy skies, multicolored ladies on balconies, and processions of little black men over plains covered with snow. His room, just big enough to sleep and sit down in, soon looked like the inside of a Chinese lantern. Il colla sur les vitres des images transparentes représentant des bateaux sur des fleuves, des vols d'oiseaux dans des ciels roses, des dames sur des balcons et des processions de petits bonshommes noirs dans des plaines couvertes de neige. Sa chambre, juste assez grande pour y dormir et s'asseoir, eut bientôt l'air de l'intérieur d'une lanterne japonaise. He thought the effect satisfactory, and passed the evening in pasting on the ceiling birds that he had cut from the colored sheets remaining over. Then he went to bed, lulled by the whistle of the trains. He went home early the next day, carrying a paper bag of cakes and a bottle of Madeira, purchased at the grocer's. Il jugea l'effet satisfaisant et passa la soirée à coller au plafond des oiseaux qu'il avait découpés dans les feuilles coloriées de reste. Puis il se coucha, bercé par le sifflement des trains. Il rentra de bonne heure le lendemain, portant un sac de gâteaux et une bouteille de Madère achetée chez l'épicier. He had to go out again to buy 2 plates and 2 glasses, and arranged his collation on his dressing table, the dirty wood of which was covered by a napkin, the jug and basin being hidden away beneath it. Then he waited. Il lui fallut ressortir pour acheter 2 assiettes et 2 verres, et il disposa cette collation sur sa table de toilette, dont le bois souillé fut caché par une serviette, la cuvette et le pot à l'eau étant glissés dessous. She came at about 5:15, and, attracted by the bright colors of the pictures, exclaimed, "Dear me, yours is a nice place. But there are a lot of people about on the staircase." He had clasped her in his arms, and was eagerly kissing the hair between her forehead and her bonnet through her veil. Elle arriva vers 5h15, et, attirée par les couleurs vives des images, elle s'écria, « Tiens, c'est gentil chez vous, mais il y a bien du monde dans l'escalier. » Il l'avait prise dans ses bras et baisait avidement les cheveux à travers le voile, sur le front, sous le chapeau. An hour and a half later, he escorted her back to the cab stand in the Rue de Rome. When she was in the carriage, he murmured, "Tuesday, at the same time?" She replied, "Tuesday, at the same time." And as it had grown dark, she drew his head into the carriage and kissed him on the lips. 1h30 plus tard, il la reconduisait à la station de fiacre de la Rue de Rome. Quand elle fut en voiture, il murmura « Mardi, à la même heure ». Elle répondit « Mardi, à la même heure ». Et comme il faisait nuit, elle attira sa tête dans la portière et l'embrassa sur les lèvres. Then the driver having whipped up his beast, she exclaimed, "Goodbye, pretty boy.
and the old vehicle started at the weary trot of its old white horse. For 3 weeks, Duroy received Madame de Morel in this way every 2 or 3 days, now in the evening and now in the morning. Puis le cocher ayant fouetté sa bête, elle cria « Adieu, Bel Ami » et la vieille voiture se mit en route au trot fatigué de son vieux cheval blanc. Pendant 3 semaines, Duroy reçut ainsi Madame de Morel tous les 2 ou 3 jours, tantôt le soir, tantôt le matin. While he was expecting her one afternoon, a loud uproar on the stairs drew him to the door. A child was crying. A man's angry voice shouted, "What is that little devil howling about now?" The yelling and exasperated voice of a woman replied, "It is that dirty hussy who comes to see the penny liner upstairs. She has upset Nicholas on the landing." As if dabs like that, who pay. No attention to children on the staircase should be allowed here. Comme il l'attendait, un après-midi, un grand bruit dans l'escalier l'attira sur sa porte. Un enfant pleurait. Une voix d'homme furieuse criait « Qu'est-ce qu'il braille encore? Ce morve-là !» Une voix de femme exaspérée et glapissante répondit « C'est cette rose qui va chez le écrivaillon du 5e qui a bousculé Nicolas dans l'escalier. Avec ça que des traînées comme ça devrait être reçu dans une maison respectable. » Duroy drew back, distracted, for he could hear the rapid rustling of skirts and a hurried step ascending from the story just beneath him. There was soon a knock at the door, which he had reclosed. He opened it, and Madame de Morel rushed into the room, terrified and breathless, stammering. "Did you hear?" Duroy recula, éperdu, car il entendait un froufrou rapide de jupe et un pas précipité qui montait de l'étage inférieur. Il y eut bientôt un coup de timbre à sa porte qu'il avait refermée. Il ouvrit, et Madame de Morel entra, affolée, essoufflée, balbutiant. "Avez-vous entendu?" He pretended to know nothing. Know what? How they have insulted me. Who? Who? The blackguards who live down below. But, surely not. What does it all mean, tell me? She began to sob, without being able to utter a word. Il feignit de ne rien savoir. Non. Quoi? Comme ils m'ont insulté. Qui ça? Qui vous a insulté? Les misérables qui demeurent au-dessous. Mais non? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Racontez-moi. Elle se mit à sangloter sans pouvoir prononcer un mot. He had to take off her bonnet, undo her dress, lay her on the bed, moisten her forehead with a wet towel. She was choking, and then when her emotion was somewhat abated, all her wrathful indignation broke out. She wanted him to go down at once, to thrash them, to kill them. Il dut la déchapeauter, la dégrafer, la coucher sur le lit, humecter ses tempes avec une serviette mouillée. Elle étouffait, puis, quand son émotion se fut calmée, toute sa fureur indignée éclata. Elle voulait qu'il descendît. Immédiatement, qu'il se battît, qu'il les tuât. He repeated, "But they are only work people, low creatures. Just remember that it would lead to a police court, that you might be recognized, arrested, ruined. One cannot lower oneself to have anything to do with such people." She passed on to another idea. "What shall we do now? For my part, I cannot come here again." Il répétait, "Mais ce sont des ouvriers, des misérables. Songez donc que cela mènerait devant les tribunaux, que vous pourriez être reconnue, compromise, perdue. On ne se commet pas avec des gens pareils." Elle passa à une autre idée. "Que ferons-nous maintenant? Moi, je ne peux plus revenir ici." He replied, "It is very simple. I will move." She murmured, "Yes, but that will take some time." Then all at once she framed a plan and reassured, added softly, "No, listen, I know what to do. Let me act. Do not trouble yourself about anything. I will send you a telegram tomorrow morning." Il répondit, "C'est bien simple, je vais déménager." Elle murmura, "Oui, mais ce sera long." Puis, tout à coup, elle eut une idée et rassérénée. "Non, écoutez, j'ai trouvé. Laissez-moi faire. Ne vous occupez de rien. Je vous enverrai une dépêche demain matin." She smiled now, delighted with her plan, which she would not reveal, and indulged in 1,000 follies. She was very agitated, however, as she went downstairs, leaning with all her weight on her lover's arm. Her legs trembled so beneath her. They did not meet anyone, though. Elle souriait maintenant, ravie de son invention qu'elle ne voulait point dire, et elle fit 1000 tendresses. Elle était fort émotionnée cependant en descendant l'escalier et s'appuyait de tout son poids au bras de son amant, tant ses jambes fléchissaient sous elle.
Ils ne rencontrèrent personne. As he usually got up late, he was still in bed the next day when, about 11 o'clock, the telegraph messenger brought him the promised telegram. He opened it and read, "Meet me at 5, 127, Rue de Constantinople. Rooms hired by Madame Duroy, CLO." Comme il se levait tard, d'habitude, il était encore au lit le lendemain, vers 11 heures, quand le télégraphiste lui apporta la dépêche promise. Il l'ouvrit et lut, "Rendez-vous à 5 heures, 127 rue de Constantinople. Appartement loué sous le nom de Madame Duroy, CLO." At 5 o'clock to the minute, he entered the doorkeeper's lodge of a large furnished house, and asked, "It is here that Madame Duroy has taken rooms, is it not?" "Yes, sir. Will you show me to them, if you please?" The man, doubtless used to delicate situations in which prudence is necessary, looked him straight in the eyes, and then, selecting one of the long range of keys, said, "You are Monsieur Duroy?" "Yes, certainly." À 5 heures précises, il entrait dans le bureau du concierge d'un grand meublé et demandait, "C'est bien ici que Madame Duroy a loué un appartement?" "Oui, monsieur." "Voulez-vous m'y conduire, s'il vous plaît?" L'homme, habitué sans doute aux situations délicates et discrètes, le regarda dans les yeux. Puis, prenant une clé dans le casier, "Vous êtes Monsieur Duroy?" "Mais oui, parfaitement." The man opened the door of a small suite of rooms on the ground floor in front of the lodge. The sitting room, with a tolerably fresh wallpaper of floral design, and a carpet so thin that the boards of the floor could be felt through it, had mahogany furniture, upholstered in green rep with a yellow pattern. L'homme ouvrit un petit appartement du rez-de-chaussée, en face de la loge. Le salon, avec un papier à fleurs assez frais et un tapis si mince qu'on sentait les planches sous le pied, contenait un meuble d'acajou recouvert en reps vert à ramasse jaune. The bedroom was so small that the bed 3 parts filled it. It occupied the further end, stretching from one wall to the other, the large bed of a furnished lodging house, shrouded in heavy blue curtains, also of rep, and covered with an eider-down quilt of red silk stained with suspicious-looking spots. La chambre était si petite que le lit l'emplissait aux 3/4. Il s'étalait au fond, le grand lit dégarni, enveloppé de rideaux de reps bleus, épais, lourds et couverts d'un édredon de soie rouge piqué de taches suspectes. Duroy, uneasy and displeased, thought, "This place will cost, Lord knows how much. I shall have to borrow again. It is idiotic what she has done." The door opened, and Clotilde came in like a whirlwind, with outstretched arms and rustling skirts. She was delighted. "Isn't it nice? Isn't it nice?" And on the ground floor, too, no stairs to go up. One could get in and out of the windows without the doorkeeper seeing one. How we will love one another here. Duroy, inquiet et mécontent, pensait, "Ça va coûter un argent fou. Il va falloir que j'emprunte encore. C'est stupide, ce qu'elle a fait là." La porte s'ouvrit et Clotilde entra en coup de vent, les bras ouverts et la robe bruissante. Elle était ravie. "N'est-ce pas que c'est gentil? Et au rez-de-chaussée. On peut entrer et sortir par la fenêtre si le concierge était gênant. Comme nous nous aimerons là-dedans." He kissed her coldly, not daring to put the question that rose to his lips. She had placed a large parcel on the little round table in the middle of the room. She opened it and took out a cake of soap, a bottle of scent, a sponge, a box of hairpins, a button-hook, and a small pair of curling tongs to set right her fringe, which she got out of curl every time. Il l'embrassa froidement, n'osant faire la question qui lui venait aux lèvres. Elle avait posé un gros paquet sur la table ronde du milieu, et elle l'ouvrait en tirant un pain de savon, une bouteille d'eau de toilette, une éponge, une boîte d'épingles à cheveux, un tire-bouchon et une petite paire de fer à friser pour refaire sa frange quand elle se dérangeait. And she played at moving in, seeking a place for everything, and derived great amusement from it. She kept on chattering as she opened the drawers. "I must bring a little linen, so as to be able to make a change if necessary. It will be very convenient. If I get wet, for instance, while I am out, I can run in here to dry myself. We shall each have one key, beside the one left with the doorkeeper, in case we forget it. I have taken the place for 3 months, in your name, of course, since I could not give my own." Et elle jouait au ménage, cherchant la place de chaque chose, s'amusant. Énormément. Elle parlait sans cesse en ouvrant les tiroirs. "Il faudra que j'apporte un peu de linge pour changer au besoin. Ce sera très commode. Si je me mouille en sortant, par exemple, je pourrais venir me sécher ici."
Nous aurons chacun une clé, et puis on en laissera une chez le concierge en cas d'oubli. J'ai pris l'appartement sous votre nom, bien entendu, puisque je ne pouvais donner le mien. Then he said, "You will let me know when the rent is to be paid." She replied simply, "But it is paid, dear." "Then I owe it to you." "No, no, my dear, it does not concern you at all. This is a little fancy of my own." Alors il dit, "Tu me préviendras quand il faudra payer le terme." Elle répondit simplement, "Mais c'est payé, mon chéri, alors c'est moi qui te dois." "Mais non, mon chat, cela ne te regarde pas, c'est une petite fantaisie à moi." He seemed annoyed. "Oh, no, indeed, I can't allow that." She came to him in a supplicating way, and placing her hands on his shoulders, said, "I beg of you, George. It will give me so much pleasure to feel that our little nest here is mine, all my own. You cannot be annoyed at that. How can you? I wanted to contribute that much towards our loves. Say you agree, Georgie. Say you agree." Irrael sembla contrarié. Ah, mais non. Par exemple, je ne peux pas permettre ça. Elle vint à lui d'un air suppliant, lui posant les mains sur les épaules. "Je t'en prie, Georges, cela me fera tant de plaisir de penser que notre petit chez nous est un peu à moi. Cela ne peut pas te contrarier. Voyons, qu'est-ce que cela te fait? J'ai voulu donner quelque chose, moi, dans notre amour. This way, Georgie, this way." She implored him with looks, lips, the whole of her being. He held out, refusing with an irritated air, and then he yielded, thinking that, after all, it was fair. And when she had gone, he murmured, rubbing his hands, and without seeking in the depths of his heart whence the opinion came on that occasion, "She is very nice." Elle le suppliait du regard, des lèvres, de tout l'être. Il résistait, refusait d'un air agacé, puis il céda, trouvant au fond que c'était juste. Et quand elle fut partie, il murmura en se frottant les mains, et sans chercher au fond de son cœur d'où lui venait cette opinion. "Elle est très chic, tout de même." He received, a few days later, another telegram running thus, "My husband returns tonight, after 6 weeks' inspection. So we shall have a week off. What a bore, darling, CLO." Duroy felt astounded. He had really lost all idea of her being married. But here was a man whose face he would have liked to see just once, in order to know him. Il reçut, quelques jours plus tard, un télégramme qui disait, "Mon mari rentre ce soir après 6 semaines d'inspection. Relâche d'une semaine. Quelle barbe, chérie. CLO." Duroy demeura interdit. Il avait vraiment perdu de vue qu'elle était mariée. Voilà donc un homme dont il aurait bien voulu voir la figure, rien qu'une fois, pour le connaître. He patiently awaited the husband's departure, but he passed 2 evenings at the Folies Bergerac, which wound up with Rachel. Then one morning came a fresh telegram. "Today, at 5, CLO." They both arrived at the meeting place before the time. She threw herself into his arms with an outburst of passion, and kissed him all over the face, and then said, "If you like, when we have loved one another a great deal, you shall take me to dinner somewhere. I have kept myself disengaged." Il attendit patiemment le départ de l'époux, mais il passa 2 soirées aux Folies Bergères qui s'achevèrent chez Rachel. Puis un matin, une nouvelle dépêche arriva, aujourd'hui 5 heures. CLO. Ils arrivèrent au rendez-vous en même temps. Elle se jeta dans ses bras avec un élan de passion, l'embrassa par tout le visage, puis elle dit, "Si tu veux, quand nous nous serons bien aimés, tu m'emmèneras dîner quelque part. Je me suis fait libre." It was at the beginning of the month, and although his salary was long since drawn in advance, and he lived from day to day upon money gleaned on every side, Duroy happened to be in funds, and was pleased at the opportunity of spending something upon her. So he replied, "Yes, darling, wherever you like." On était au commencement du mois, et bien que son traitement fût mangé d'avance depuis longtemps et qu'il vécût au jour le jour avec les sous ramassés de côté et d'autre, Duroy se trouvait justement en fond et fut heureux de pouvoir dépenser pour elle. Il répondit, "Mais certainement, ma chérie, où tu voudras." They started off, therefore, at about 7, and gained the outer boulevards. She leaned closely against him, and whispered in his ear, "If you only knew how pleased I am to walk out on your arm, how I love to feel you beside me." He said, "Would you like to go to Père Lathweil's?" Ils partirent donc vers 7 heures et gagnèrent les boulevards extérieurs. Elle s'appuyait sur lui et lui disait dans l'oreille, "Si tu savais comme je suis heureuse de me promener à ton bras, comme j'aime sentir que tu es là, près de moi." Il dit, "Veux-tu que nous allions chez le Père Lathuile?"
Oh no, it is too swell. I should like something funny, out of the way. A restaurant that shopmen and work girls go to. I adore dining at a country inn. Oh, if we only had been able to go into the country. As he knew nothing of the kind in the neighborhood, they wandered along the boulevard, and ended by going into a wine shop where there was a dining room. Oh, non, c'est trop chic. Je voudrais quelque chose de drôle, de commun, un restaurant d'employés et d'ouvrières. J'adore dîner dans une guinguette. Oh, si nous avions pu aller à la campagne. Comme ils ne connaissaient rien de pareil dans le quartier, ils se mirent à marcher par les rues, et ils finirent par entrer dans un marchand de vin qui donnait à manger dans une arrière-salle. She had seen through the window 2 bare-headed girls seated at tables with 2 soldiers. 3 cab drivers were dining at the further end of the long and narrow room, and an individual impossible to classify under any calling was smoking, stretched on a chair, with his legs stuck out in front of him, his hands in the waistband of his trousers, and his head thrown back over the top bar. His jacket was a museum of stains, and in his swollen pockets could be noted the neck of a bottle, a piece of bread, a parcel wrapped up in a newspaper, and a dangling piece of string. Elle avait aperçu, à travers la vitre, 2 filles en cheveux attablées avec 2 soldats. 3 cochers de fiacre dînaient au fond de l'étroite salle, et un individu, impossible à classer dans aucune profession, fumait en lisant un journal, étendu sur sa chaise, les jambes allongées, les mains dans les poches de son pantalon et la tête renversée sur le dossier. Sa veste était un musée de taches, et dans ses poches gonflées on voyait poindre le goulot d'une bouteille, un bout de pain, un paquet dans un journal et un bout de ficelle. The entrance of Clotilde created a sensation, due to the elegance of her toilet. The couple ceased whispering together. The 3 cab drivers left off arguing, and the man who was smoking, having taken his pipe from his mouth and spat in front of him, turned his head slightly to look. L'entrée de Clotilde fit sensation par l'élégance de sa toilette. Les 2 couples cessèrent de chuchoter, les 3 cochers interrompirent leur discussion, et l'homme qui fumait, ayant ôté sa pipe de sa bouche et craché devant lui, tourna un peu la tête pour voir. Madame de Morel murmured, "It is very nice. We shall be very comfortable here. Another time I will dress like a work girl." And she sat down without embarrassment or disgust before the wooden table, polished by the fat of dishes, washed by spilt liquors, and cleaned by a wisp of the waiter's napkin. Madame de Marelle murmura, "C'est très bien, nous serons parfaitement ici. Une autre fois, je m'habillerai en ouvrière." Et elle s'assit, sans dégoût et sans embarras, devant la table de bois brunie par la graisse des mains, tachée par les boissons répandues et torchée par les torchons du garçon. Duroy, somewhat ill at ease, and slightly ashamed, sought a peg to hang his tall hat on. Not finding one, he put it on a chair. They had a ragout, a slice of melon, and a salad. Clotilde repeated, "I delight in this. I have low tastes. I like this better than the café anglais." Duroy, un peu mal à l'aise et un peu honteux, cherchait un clou pour accrocher son haut de forme. N'en trouvant pas, il le garda sur une chaise près de lui. Ils mangèrent un ragoût, une tranche de gigot et une salade. Clotilde répétait, "Moi, j'adore ça. J'ai des goûts canailles. Je m'amuse mieux ici qu'au café anglais." Then she added, "If you want to give me complete enjoyment, you will take me to a dancing place. I know a very funny one close by called the Rain." Blanche. Duroy, surprised at this, asked, "Whoever took you there?" He looked at her and saw her blush, somewhat disturbed, as though this sudden question had aroused within her some delicate recollections. Puis elle ajouta, "Si tu veux me faire un plaisir complet, tu m'emmèneras dans un bal. Je sais un bal très drôle, tout près d'ici, qui s'appelle la Reine Blanche." Duroy, surpris, demanda, "Qui donc Tigrec a mené?" Il la regarda et la vit rougir, un peu troublée, comme si cette question brusque eût réveillé en elle quelque souvenir délicat. After one of these feminine hesitations, so short that they can scarcely be guessed, she replied, "A friend of mine," and then, after a brief silence, added, "Who is dead." And she cast down her eyes with a very natural sadness. Après une de ces hésitations féminines si courtes qu'on les devine à peine, elle répondit, "Un ami." Puis, après un court silence, elle ajouta, "Qui est mort." Et elle baissa les yeux avec une tristesse très naturelle. Duroy, for the first time, thought of all that he did not know as regarded the past life of this woman.
Certainly she already had lovers, but of what kind? In what class of society? A vague jealousy, a species of enmity awoke within him, an enmity against all that he did not know, all that had not belonged to him. Duroy, pour la première fois, songea à tout ce qu'il ignorait dans la vie passée de cette femme. Certes, elle avait eu des amants déjà, mais de quelle sorte? De quel monde? Une jalousie vague l'effleura, une sorte d'hostilité contre tout ce qu'il ne savait pas, contre tout ce qui ne lui avait point appartenu. He looked at her, irritated at the mystery wrapped up within that pretty, silent head, which was thinking, perhaps, at that very moment, of the others, regretfully. How he would have liked to have looked into her recollections, to have known all. Il la regarda, irrité du mystère enfermé dans cette tête jolie et muette, qui songeait en ce moment même peut-être à l'autre, à cet autre, avec des regrets. Comme il aurait voulu voir dans ses souvenirs, les connaître tous. She repeated, "Will you take me to the Reine Blanche? That will be a perfect treat." He thought, what matters the past? I am very foolish to bother about it, and smilingly replied, "Certainly, darling." Elle reprit, "Veux-tu me conduire à la Reine Blanche? Cela me ferait un plaisir fou." Il pensa, "Bah, qu'est-ce que ça me fait? Le passé. Je suis bien bête de me frapper." Et il répondit en souriant, "Mais certainement, ma chérie." When they were in the street she resumed, in that low and mysterious tone in which confidences are made, "I dared not ask you this until now, but you cannot imagine how I love these escapades in places ladies do not go to. During the carnival, I will dress up as a schoolboy. I make such a capital boy." Quand ils furent dans la rue, elle reprit, de cette voix basse et mystérieuse qu'on prend pour dire les confidences. "Je n'osais pas te demander cela tout à l'heure, mais tu ne peux pas te figurer comme j'aime ces parties-là dans les endroits où les femmes comme il faut ne vont pas. Pendant le carnaval, je me déguiserai en collégien. Je suis adorable en garçon." When they entered the ballroom, she clung close to him, gazing with delighted eyes on the girls and the bullies, and from time to time, as though to reassure herself as regards any possible danger, saying, as she noticed some serious and motionless municipal guard, "That is a strong-looking fellow." Quand ils entrèrent au bal, elle se serra contre lui, regardant avec des yeux ravis les filles et les souteneurs, et de temps en temps, comme pour se rassurer sur les dangers possibles, elle disait en apercevant un sergent de ville grave et immobile, "En voilà un qui a l'air solide." In a quarter of an hour, she had had enough of it, and he escorted her home. Then began quite a series of excursions in all the queer places where the common people amuse themselves, and Duroy discovered in his mistress quite a liking for this vagabondage of students bent on a spree. Au bout d'un quart d'heure, elle en eut assez, et il la reconduisit chez elle. Alors commença une série d'excursions dans tous les lieux louches où s'amuse le peuple, et Duroy découvrit dans sa maîtresse un goût tout particulier pour ce vagabondage d'étudiants en goguette. She came to their meeting place in a cotton frock and with a servant's cap, a theatrical servant's cap on her head, and despite the elegant and studied simplicity of her toilet, retained her rings, her bracelets, and her diamond earrings, saying, when he begged her to remove them, "Bah, they will think they are paste." Elle arrivait au rendez-vous en toilette de percale, avec un bonnet de bonne sur la tête, un bonnet de théâtre, et malgré la simplicité élégante et étudiée de sa mise, elle gardait ses bagues, ses bracelets et ses boucles d'oreilles en brillant, en disant, quand il la suppliait de les ôter, "Bah, on croira que c'est du strass." She thought she was admirably disguised, and although she was really only concealed after the fashion of an ostrich, she went into the most ill-feigned drinking places. She wanted Duroy to dress himself like a workman, but he resisted, and retained his correct attire, without even consenting to exchange his tall hat for one of soft felt. Elle se croyait admirablement déguisée, bien qu'elle se cachât, en vérité, comme se cachent les autruches, elle allait dans les cabarets les plus mal famés. Elle voulait que Duroy s'habillât en ouvrier, mais il résista et garda sa tenue bourgeoise, sans consentir même à échanger son haut de forme contre un chapeau de feutre. She was consoled for this obstinacy on his part by the reflection that she would be taken for a chambermaid engaged in a love affair with a gentleman, and thought this delightful. In this guise they went into popular wine shops, and sat down on rickety chairs at old wooden tables in smoke-filled rooms. Elle se consolait de cette obstination en se disant qu'on la prendrait pour une femme de chambre en bonne fortune avec un monsieur, et elle trouvait cela délicieux. Ainsi affublé,
Ils entraient dans les assommoirs populaires et allaient s'asseoir au fond des tapis francs, sur des chaises boiteuses, devant de vieilles tables de bois. A cloud of strong tobacco smoke, with which still blended the smell of fish fried at dinner time, filled the room. Men in blouses shouted at one another as they tossed off nips of spirits, and the astonished waiter would stare at this strange couple as he placed before them 2 cherry brandies. Un nuage de fumée âcre où se mêlait encore l'odeur du poisson frit du dîner emplissait la salle. Des hommes en blouse gueulaient en buvant des petits verres, et le garçon étonné regardait avec défiance ce couple étrange en posant devant lui 2 cerises à l'eau-de-vie. She, trembling fearsome, yet charmed, began to sip the red liquid, looking round her with uneasy and kindling eye. Each cherry swallowed gave her the sensation of a sin committed. Each drop of burning liquor flowing down her throat gave her the pleasure of a naughty and forbidden joy. Elle, frissonnante, peureuse et ravie, se mettait à boire la liqueur rouge à petits coups en regardant autour d'elle d'un œil inquiet et allumé. Chaque cerise avalée lui donnait la sensation d'une faute commise. Chaque goutte du liquide brûlant descendant en sa gorge lui procurait un plaisir âcre de jouissance défendue et savoureuse. Then she would say, "Let us go," and they would leave. She would pass rapidly, with bent head and the short steps of an actress leaving the stage, among the drinkers, who, with their elbows on the tables, watched her go by with suspicious and dissatisfied glances, and when she had crossed the threshold would give a deep sigh, as if she had just escaped some terrible danger. Puis elle disait, "Allons-nous-en," et il partait. Elle filait vivement, la tête basse, d'un pas menu, d'un pas d'actrice qui quitte la scène, entre les buveurs accoudés aux tables, qui la regardaient passer d'un air soupçonneux et mécontent. Et quand elle avait franchi la porte, elle poussait un grand soupir, comme si elle venait d'échapper à quelque terrible danger. Sometimes she asked Duroy with a shudder, "If I were insulted in these places, what would you do?" He would answer, with a swaggering air, "Take your part, by Jove." And she would clasp his arm with happiness, with perhaps a vague wish to be insulted and defended, to see men fight on her account, even such men as those, with her lover. Quelquefois elle demandait à Duroy, avec un frisson, "Si on m'insultait dans ces endroits-là, qu'est-ce que tu ferais?" Il répondait d'un ton crâne, "Je te défendrais, parbleu." Et elle lui serrait le bras avec bonheur, avec le désir vague peut-être d'être insultée et défendue, de voir se battre des hommes pour elle, même ces hommes-là, avec son amoureux. But these excursions taking place 2 or 3 times a week began to weary Duroy, who had great difficulty besides, for some time past, in procuring the 10 francs necessary for the cake and the drinks. He now lived very hardly, and with more difficulty than when he was a clerk in the Northern Railway, for having spent lavishly during his first month of journalism, in the constant hope of gaining large sums of money in a day or 2, he had exhausted all his resources and all means of procuring money. Mais ces excursions, qui avaient lieu 2 ou 3 fois par semaine, commençaient à fatiguer Duroy, qui éprouvait, en outre, depuis quelque temps, de grandes difficultés à se procurer les 10 francs nécessaires pour les gâteaux et les consommations. Il vivait maintenant plus péniblement et plus difficilement qu'au temps où il était employé au chemin de fer du Nord, car ayant dépensé largement pendant son premier mois de journalisme, dans l'espoir constant de gagner de grosses sommes le lendemain, il avait épuisé toutes ses ressources et tous les moyens de se procurer de l'argent. A very simple method, that of borrowing from a cashier, was very soon exhausted, and he already owed the paper 4 months' salary, besides 600 francs advanced on his lineage account. He owed, besides, 100 francs to Forestier, 300 to Jacques Rival, who was free-handed with his money, and he was also eaten up by a number of small debts up from 5 francs to 20. Un moyen très simple, celui d'emprunter au caissier, fut bientôt épuisé, et il devait déjà au journal 4 mois de traitement, plus 600 francs avancés sur sa note d'écho. Il devait en outre 100 francs à Forestier, 300 francs à Jacques Rival, qui avait la bourse large, et il était rongé par une quantité de petites dettes de 5 francs à 20 francs. St. Potton, consulted as to the means of raising another 100 francs, had discovered no expedient, although a man of inventive mind, and Duroy was exasperated at this poverty, of which he was more sensible now than formerly, since he had more wants. A sullen rage against everyone smoldered within him, with an ever-increasing irritation, which manifested itself at every moment on the most futile pretexts. Saint-Potin, consulté sur les moyens de se procurer encore 100 francs, n'avait découvert aucun expédient, bien comme d'invention,
et Duroy s'exaspérait de cette pauvreté plus sensible maintenant qu'autrefois, depuis qu'il avait des besoins plus grands. Une colère sourde contre tous fermentait en lui, avec une irritation incessante qui se manifestait à tout propos et pour les causes les plus futiles. He sometimes asked himself how he could have spent an average of 1,000 francs a month, without any excess and the gratification of any extravagant fancy, and he found that, by adding a lunch at 8 francs to a dinner at 12, partaken of in some large café on the boulevards, he at once came to a louis, which, added to 10 francs pocket money, that pocket money that melts away, one does not know how, makes a total of 30 francs. Il se demandait parfois comment il avait pu dépenser une moyenne de 1,000 francs par mois, sans aucune folie et sans se payer aucune fantaisie coûteuse, et il constatait qu'en additionnant un déjeuner de 8 francs avec un dîner de 12 francs pris dans un grand café du boulevard, il arrivait immédiatement à 1 louis, qui, joint à 10 francs d'argent de poche, de cet argent qui fut sans qu'on sache comment, formait un total de 30 francs. But 30 francs a day is 900 francs at the end of the month. And he did not reckon in the cost of clothes, boots, linen, washing, etc. So on the December 14th he found himself without a sou in his pocket, and without a notion in his mind how to get any money. Or, 30 francs par jour donne 900 francs à la fin du mois. Et il ne comptait point là-dedans l'habillement, les chaussures, le linge, la blanchissage, etc. Donc le 14 décembre, il se trouva sans un sou dans sa poche et sans un moyen dans l'esprit pour se procurer de l'argent. He went, as he had often done of old, without lunch, and passed the afternoon working at the newspaper office, angry and preoccupied. About 4 o'clock he received a telegram from his mistress, running, "Shall we dine together, and have a lark afterwards?" He at once replied, "Cannot dine." Then he reflected that he would be very stupid to deprive himself of the pleasant moments she might afford him, and added, "But we'll wait at 9 at our place." Il fit comme autrefois souvent, il ne déjeuna point, et il passa l'après-midi à travailler au journal, rageur et préoccupé. Vers 4 heures, il reçut un petit bleu de sa maîtresse qui disait « Veux-tu que nous dînions ensemble et que nous fassions ensuite quelque folie ?» Il répondit aussitôt « Impossible dîner ». Puis il réfléchit qu'il serait bien bête de se priver des heures agréables qu'elle lui offrait, et il ajouta « Mais t'attendrai 9 heures chez nous. » And having sent one of the messengers with this, to save the cost of a telegram, he began to reflect what he should do to procure himself a dinner. At 7 o'clock, he had not yet hit upon anything, and a terrible hunger assailed him. Then he had recourse to the stratagem of a despairing man. Et ayant envoyé porter cela par un garçon du journal, pour économiser les 15 sous de petits bleus, il se mit à songer au moyen de se procurer un dîner. À cette heure, il n'avait encore rien trouvé, et une faim terrible lui creusait le ventre. Alors il eut recours au stratagème des désespérés. He let all his colleagues depart, one after the other, and when he was alone rang sharply. Monsieur Walter's messenger, left in charge of the offices, came in. Duroy was standing feeling in his pockets, and said in an abrupt voice, "Foucart, I have left my purse at home, and I have to go and dine at the Luxembourg. Lend me 50 sous for my cab." Il laissa partir tous ses confrères l'un après l'autre, et quand il fut seul, il sonna brusquement. Le garçon de Monsieur Walter, qui gardait les bureaux, parut. Duroy debout, fouillant ses poches, dit d'une voix brève, « Dis donc, Foucart, j'ai oublié mon porte-monnaie chez moi, et il faut que j'aille dîner au Luxembourg. Prête-moi 50 sous pour mon fiacre. » The man took 3 francs from his waistcoat pocket and said, "Do you want any more, sir?" No, that will be enough. Thanks. And having seized on the coins, Duroy ran downstairs and dined at a slap-bank, to which he drifted on his days of poverty. L'homme tira 3 francs de son gousset en demandant, « Monsieur ne veut pas davantage? » Non, c'est assez. Merci. Et ayant saisi les pièces blanches, Duroy descendit en courant et alla dîner dans un bouillon où il échouait au jour de détresse. At 9 o'clock he was awaiting his mistress, with his feet on the fender, in the little sitting-room. She came in, lively and animated, brisked up by the keen air of the street. "If you like," said she, "we will first go for a stroll, and then come home here at 11. The weather is splendid for walking." À 9 heures, il attendait sa maîtresse, les pieds sur les chenets, dans le petit salon. Elle arriva, vive et gaie, fouettée par l'air froid de la rue. « Si tu veux, dit-elle, nous irons d'abord nous promener, et nous reviendrons ici vers 11 heures. »
Il fait un temps admirable pour marcher. He replied, in a grumbling tone, Why go out? We are very comfortable here. She said, without taking off her bonnet, If you knew, the moonlight is beautiful. It is splendid walking about tonight. Perhaps so, but I do not care for walking about. Il répondit d'un ton grognon, Pourquoi sortir? Nous sommes très bien ici. Elle dit, sans ôter son chapeau, Si tu savais, il fait un clair de lune superbe. C'est délicieux de se promener par une nuit pareille. C'est possible, mais moi je n'ai pas envie de me promener. He had said this in an angry fashion. She was struck and hurt by it, and asked, What is the matter with you? Why do you go on in this way? I should like to go for a stroll, and I don't see how that can vex you. He got up in a rage. It does not vex me. It is a bother, that is all. Il avait dit cela d'une façon fâchée. Elle en fut saisie et blessée, et demanda, Qu'est-ce que tu as? Pourquoi prends-tu ce ton-là? J'ai envie de faire un tour, moi, et je ne vois pas en quoi cela peut te contrarier. Il se leva, exaspéré. Cela ne me contrarie pas. Cela m'embête, voilà. She was one of those sort of women whom resistance irritates and impoliteness exasperates, and she said disdainfully and with angry calm, I am not accustomed to be spoken to like that. I will go alone, then. Goodbye. He understood that it was serious, and darting towards her, seized her hands and kissed them, saying, Forgive me, darling, forgive me. I am very nervous this evening, very irritable. I have had vexations and annoyances, matters of business. Elle était de ces femmes que la résistance irrite et que l'impolitesse exaspère. Elle dit avec dédain et d'une voix frémissante de colère, Je ne suis pas habituée à ce qu'on me parle ainsi. Je m'en irai toute seule, alors. Adieu. Il comprit que c'était grave, et s'élançant vers elle, il lui prit les mains, les baisa. Pardonne-moi, ma chérie, pardonne-moi. Je suis très nerveux ce soir, très irritable. J'ai eu des ennuis, des contrariétés, tu sais bien, des affaires. She replied, somewhat softened, but not calmed down, That does not concern me, and I will not bear the consequences of your ill temper. He took her in his arms, and drew her towards the couch. Listen, darling, I did not want to hurt you. I was not thinking of what I was saying. Elle répliqua, un peu adoucie, mais non calmée. Cela ne me regarde pas, et je ne veux point subir le contre-coup de vos humeurs. Il la prit dans ses bras et l'attira vers le canapé. Écoute, ma mignonne, je ne voulais point te faire de la peine. Je ne pensais pas à ce que je disais. He had forced her to sit down, and kneeling before her, went on, Have you forgiven me? Tell me you have forgiven me. She murmured coldly, Very well, but do not do so again, and rising she added, Now let us go for a stroll. Il l'avait forcée à s'asseoir, et s'agenouillant devant elle, M'as-tu pardonné? Dis-moi que tu m'as pardonné. Elle murmura, d'une voix froide, C'est bon, mais ne recommence pas, et se relevant, Maintenant, allons nous promener. He had remained at her feet, with his arms clasped about her hips, and stammered, Stay here, I beg of you. Grant me this much. I should so like to keep you here this evening, all to myself, here by the fire. Say yes, I beg of you, say yes. Il était resté à ses pieds, les bras passés autour de sa taille, et il balbutia. Je t'en prie, reste. Accorde-moi cela. J'aurais tant voulu te garder ce soir près de moi, près du feu. Dis oui, je t'en supplie, dis oui. She answered plainly and firmly, No, I want to go out, and I am not going to give way to your fancies. He persisted. I beg of you, I have a reason, a very serious reason. She said again, No, and if you won't go out with me, I shall go. Goodbye. Elle répondit nettement et durement, Non, j'ai envie de sortir, et je ne céderai point à tes caprices. Il insista, Je t'en supplie. J'ai une raison très sérieuse. Elle dit de nouveau, Non. Si tu ne veux pas sortir avec moi, je m'en vais. Adieu. She had freed herself with a jerk and gained the door. He ran towards her and clasped her in his arms, crying, Listen, CLO, my little CLO. Listen, grant me this much. She shook her head, without replying, avoiding his kisses, and striving to escape from his grasp and go. Elle s'était dégagée d'une secousse et gagnait la porte. Il courut vers elle, l'enlaça. Écoute, Claude, ma petite Claude, écoute, accorde-moi ça. Elle remuait la tête pour dire non, sans répondre, évitant ses baisers et tâchant de sortir de ses bras pour s'en aller. He stammered,
CLO, my little CLO, I have a reason. She stopped, and looking him full in the face, said, You are lying. What is it? He blushed, not knowing what to say, and she went on in an indignant tone. You see very well that you are lying, you low brute. And with an angry gesture and tears in her eyes, she escaped him. Il balbutia. Claude, ma petite Claude, j'ai une raison. Elle s'arrêta et le regardant en face. Tu mens. Laquelle? Il rougit, ne sachant que dire. Et elle reprit, indignée. Tu vois bien que tu mens, sale bête. Et d'un geste furieux, avec des larmes dans les yeux, elle lui échappa. He again caught her by the shoulders, and in despair, ready to acknowledge anything in order to avoid a rupture, he said, in a despairing tone, I have not a son. That's what it all means. She stopped short, and looking into his eyes to read the truth in them, said, You say? Il la ressaisit par les épaules, désespéré, prêt à tout avouer pour éviter cette rupture, il déclara d'une voix désolée, Je n'ai pas le sou, voilà. Elle s'arrêta net, et le regardant au fond des yeux pour y lire la vérité. Tu dis. He had flushed to the roots of his hair. I say that I have not a sou. Do you understand? Not 20 sous, not 10, not enough to pay for a glass of cassis in the cafe we may go into. You force me to confess what I am ashamed of. It was, however, impossible for me to go out with you, and when we were seated with refreshments in front of us, to tell you quietly that I could not pay for them. Il avait rougi jusqu'aux cheveux. Je dis que je n'ai pas un sou. Est-ce que tu comprends? Pas 20 sous, pas 10 sous, pas de quoi payer un verre de cassis dans le café où nous irions. Tu me forces à avouer des choses honteuses. Il m'était pourtant impossible de sortir avec toi. Au moment de payer les consommations, de déclarer que je n'avais pas d'argent. She was still looking him in the face. It is true, then? In a moment he had turned out all his pockets, those of his trousers, coat, and waistcoat, and murmured, There, are you satisfied now? Suddenly opening her arms, in an outburst of passion, she threw them around his neck, crying, Oh, my poor darling, if I had only known. How did it happen? Elle le regardait toujours fixement. C'est vrai? Ça. Il retourna d'un mouvement ses poches, celles du pantalon, du gilet, du paletot, en murmurant, Tiens. Es-tu contente? Tout à coup elle ouvrit ses deux bras, dans un élan passionné, et l'étreignant. Oh, mon pauvre chéri, si j'avais su. Comment est-ce arrivé? She made him sit down, and sat down herself on his knees. Then, with her arm round his neck, kissing him every moment on his mustache, his mouth, his eyes, she obliged him to tell her how this misfortune had come about. He invented a touching story. He had been obliged to come to the assistance of his father, who found himself in difficulties. Elle le fit asseoir et s'assit sur ses genoux. Puis, le tenant embrassé, lui baisant sans cesse la moustache, elle l'obligea à raconter d'où venait cette misère. Il inventa une histoire attendrissante. Il avait dû secourir son père qui se trouvait dans l'embarras. He had not only handed over to him all his savings, but had even incurred heavy debts on his behalf. He added, I shall be pinched to the last degree for at least 6 months, for I have exhausted all my resources. So much the worse. There are crises in every life. Money, after all, is not worth troubling about. Il lui avait donné non seulement toutes ses économies, mais encore il avait contracté des dettes importantes. Il ajouta, Je vais être dans la purée au moins 6 mois, car j'ai épuisé toutes mes ressources. Tant pis, il y a des crises dans l'existence. L'argent, après tout, ne vaut pas qu'on s'en tourmente. She whispered, I will lend you some, will you let me? He answered with dignity, You are very kind, pet, but do not think of that, I beg of you. You would hurt my feelings. She was silent, and then clasping him in her arms murmured, You will never know how much I love you. Elle murmura, Je t'en prêterai, veux-tu? Il répondit avec dignité, Tu es bien gentille, ma mignonne, mais n'y pense pas, je te prie. Tu me ferais de la peine. Elle se tut, puis, l'étreignant, Tu ne sauras jamais comme je t'aime. It was one of their most pleasant evenings. As she was leaving, she remarked smilingly, How nice it is, when one is in your position, to find money you had forgotten in your pocket, a coin that had worked its way between the stuff and the lining. He replied, in a tone of conviction, Ah, yes, that it is. Ce fut une de leurs meilleures soirées. En partant, elle dit, en souriant,
Comme c'est amusant quand on est dans ta position de retrouver de l'argent oublié dans ses poches, une pièce glissée dans la doublure. Il répondit Guy. T'en convaincu? Oh. Oui, par exemple. She insisted on walking home, under the pretense that the moon was beautiful, and went into ecstasies over it. It was a cold, still night at the beginning of winter. Pedestrians and horses went by quickly, spurred by a sharp frost. Heels rang on the pavement. Elle voulut rentrer à pied, sous prétexte que la lune était admirable, et elle s'extasiait. C'était une nuit claire et glacée du commencement de l'hiver. Les passants et les chevaux allaient vite, piqués par la gelée. Les talons sonnaient sur les trottoirs. As she left him, she said, "Shall we meet again the day after tomorrow?" "Certainly. At the same time?" "The same time. Goodbye, dearest." And they kissed lovingly. En le quittant, elle dit, "À après-demain, à après-demain. À la même heure, adieu, chérie." Et ils s'embrassèrent tendrement. Then he walked home swiftly, asking himself what plan he could hit on the morrow to get out of his difficulty. But as he opened the door of his room and fumbled in his waistcoat pocket for a match, he was stupefied to find a coin under his fingers. Puis il rentra vivement chez lui, se demandant quel expédient il pourrait bien trouver le lendemain pour sortir d'embarras. Mais comme il ouvrait la porte de sa chambre, il demeura stupéfait en sentant sous ses doigts, dans la poche de son gilet, en cherchant des allumettes, une pièce d'argent. As soon as he had a light, he hastened to examine it. It was a Louis. He thought he must be mad. He turned it over and over, seeking by what miracle it could have found its way there. It could not, however, have fallen from heaven into his pocket. Dès qu'il eut de la lumière, il examina cette pièce. C'était un louis. Il se crut fou. Il la tourna et retourna, cherchant par quel miracle cet argent se trouvait là. Il ne pouvait cependant point être tombé du ciel dans sa poche. Then all at once he guessed, and an angry indignation awoke within him. His mistress had spoken of money slipping into the lining, and being found in times of poverty. It was she who had tendered him this alms. How shameful! He swore, I'll talk to her the day after tomorrow. She shall have a nice time over it. Puis, tout à coup, il devina, et une colère indigne l'envahit. Sa maîtresse avait parlé d'argent glissé dans la doublure et retrouvé aux heures de gêne. C'était elle qui lui avait fait cette aumône. Quelle honte! I'll jura, je lui parlerai après-demain. Elle aura de mes nouvelles. And he went to bed, his heart filled with anger and humiliation. He woke late. He was hungry. He tried to go to sleep again, in order not to get up till 2 o'clock, and then said to himself, "That will not forward matters. I must end by finding some money." Then he went out, hoping that an idea might occur to him in the street. Et il se coucha, le cœur plein de colère et d'humiliation. Il se réveilla tard. Il avait faim. Il essaya de se rendormir pour ne se lever qu'à 2 heures, puis il se dit, cela n'avancera à rien. Il faut pourtant que je finisse par trouver de l'argent. Et il sortit, espérant qu'une idée lui viendrait dans la rue. It did not, but at every restaurant he passed a longing to eat made his mouth water. As by noon he had failed to hit on any plan, he suddenly made up his mind. I will lunch out of Clotilde's 20 francs. That won't hinder me from paying them back tomorrow. Elle ne vint point, mais devant chaque restaurant une envie de manger lui mouillait la bouche. Comme midi avait sonné sans qu'il eût rien découvert, il se décida brusquement. Bah, je vais déjeuner avec les 20 francs de Clotilde. Ça ne m'empêchera pas de les lui rendre demain. He, therefore, lunched for 2 francs 50 centimes. On reaching the office, he also gave 3 francs to the messenger, saying, Here, Focart, here is the money you lent me last night for my cab. He worked till 7 o'clock. Then he went and dined, taking another 3 francs. The 2 evening box brought the expenditure of the day up to 9 francs 30 centimes. Il déjeuna donc pour 2 francs 50. En arrivant au journal, il rendit aussi les 3 francs au garçon de bureau. Tenez, Foucard, voici l'argent que vous m'avez prêté hier soir pour mon fiacre. Il travailla jusqu'à 7 heures. Puis il alla dîner et prit encore 3 francs. Les 2 bocs du soir portèrent la dépense de la journée à 9 francs 30 centimes.
But as he could not re-establish a credit or create fresh resources in 24 hours, he borrowed another 6 francs 50 centimes the next day from the 20 he was going to return that very evening, so that he came to keep his appointment with just 4 francs 20 centimes in his pocket. Mais comme il ne pouvait en 24 heures recréer une situation ni des ressources, il emprunta le lendemain 6 francs 50 sur les 20 francs qu'il devait rendre le soir même, de sorte qu'il se présenta au rendez-vous avec 4 francs 20 centimes dans sa poche. He was in a deuce of a temper, and promised himself that he would pretty soon explain things. He would say to his mistress, "You know, I found the 20 francs you slipped into my pocket the other day. I cannot give them back to you now, because my situation is unaltered, and I have not had time to occupy myself with money matters. But I will give them to you the next time we meet." Il était d'une humeur massacrante et se promettait de s'expliquer nettement. Il dirait à sa maîtresse, « Tu sais, j'ai trouvé les 20 francs que tu as glissés dans ma poche l'autre jour. Je ne peux pas te les rendre aujourd'hui parce que ma situation n'est pas changée et que je n'ai pas eu le temps de m'occuper d'affaires d'argent, mais je te les reporterai la première fois. She arrived, loving, eager, full of alarm. How would he receive her? She kissed him persistently to avoid an explanation at the outset. He said to himself, "It will be time enough to enter on the matter by and by. I will find an opportunity of doing so." Elle arriva tendre, empressée, pleine d'inquiétude. Comment allait-il la recevoir? Et elle l'embrassa avec persistance pour éviter les explications d'abord. Il se dit, tout à l'heure, j'aurai bien le temps d'aborder la question. Je vais chercher une transition. He did not find the opportunity, and said nothing, shirking before the difficulty of opening this delicate subject. She did not speak of going out, and was in every way charming. They separated about midnight, after making an appointment for the Wednesday of the following week, for Madame de Morel was engaged to dine out several days in succession. Il ne trouva pas la transition et ne dit rien, reculant devant la difficulté d'ouvrir ce sujet délicat. Elle ne parla point de sortir et fut très gentille en tout. Ils se séparèrent vers minuit après avoir pris rendez-vous au mercredi de la semaine suivante, Madame de Marelle devant dîner en ville plusieurs jours de suite. The next day, as Duroy, on paying for his breakfast, felt for the 4 coins that ought to be remaining to him, he perceived that they were 5, and one of them a gold one. At the outset he thought that he had received it by mistake in his change the day before. Then he understood it, and his heart throbbed with humiliation at this persistent charity. Le lendemain, Duroy, en payant son déjeuner, sentit qu'au lieu des 4 pièces qui devaient lui rester, il en avait 5, dont une en or. Il crut d'abord s'être trompé dans ses comptes la veille, puis il comprit, et il eut au cœur un soulèvement d'humiliation devant cette charité persistante. How he now regretted not having said anything. If he had spoken energetically, this would not have happened. For 4 days he made efforts, as numerous as they were fruitless, to raise 5 louis, and spent Clotilde's second one. She managed, although he had said to her savagely, "Don't play that joke of the other evenings again, or I shall get angry," to slip another 20 francs into his trouser pockets the first time they met. Comme il regrettait maintenant de n'avoir rien dit. S'il avait parlé énergiquement, cela ne serait point arrivé. Pendant 4 jours, il fit des démarches nombreuses et vaines pour se procurer 5 louis, et il mangea le second louis de Clotilde. Elle parvint, bien qu'il lui eût dit brutalement, « Ne recommence pas la plaisanterie de l'autre soir, où je me fâche, » à glisser encore 20 francs dans la poche de son pantalon, la première fois qu'ils se revirent. When he found them, he swore bitterly, and transferred them to his waistcoat to have them under his hand, for he had not a rap. He appeased his conscience by this argument, "I will give it all back to her in a lump. After all, it is only borrowed money." Quand il les découvrit, il jura, mais il les transporta dans son gousset, car il n'avait pas un radis. Il apaisa sa conscience en se disant, « Je lui rendrai tout ça en bloc. C'est de l'argent emprunté, voilà tout." At length the cashier of the paper agreed, on his desperate appeals, to let him have 5 francs daily. It was just enough to live upon, but not enough to repay 60 francs with. But as Clotilde was again seized by her passion for nocturnal excursions in all the suspicious localities in Paris, he ended by not being unbearably annoyed to find a yellow boy in one of his pockets, once even in his boot, and another time in his watch case, after their adventurous excursions.
Enfin le caissier du journal, sur ses prières désespérées, consentit à lui avancer 5 francs par jour. C'était juste de quoi vivre, mais pas assez pour rendre 60 francs. Cependant, comme Clotilde s'était reprise de passion pour les excursions nocturnes dans tous les lieux suspects de Paris, il finit par ne plus être fâché outre mesure de trouver un louis dans une de ses poches, une fois même dans sa botte, une autre fois dans son porte-montre, après leur course d'aventure. Since she had wishes which he could not for the moment gratify himself, was it not natural that she should pay for them rather than go without them? He kept an account, too, of all he received in this way, in order to return it to her some day. Du moment qu'elle avait des désirs qu'il ne pouvait satisfaire en ce moment, n'était-il pas naturel qu'elle les payât plutôt que de s'en priver? Il tenait d'ailleurs un compte exact de tout ce qu'il recevait ainsi, afin de le lui rendre un jour. One evening she said to him, "Would you believe that I have never been to the Folies Bergerac? Will you take me there?" He hesitated a moment, afraid of meeting Rachel. Then he thought, "Bah, I am not married after all. If that girl sees me, she will understand the state of things, and will not speak to me. Besides, we will have a box." Un soir, elle lui dit, "Croirais-tu que je ne suis jamais allé aux Folies Bergères? Veux-tu m'y mener?" Il hésita une seconde, craignant de rencontrer Rachel. Puis il pensa, "Bah, je ne suis pas marié, après tout. Si l'autre me voit, elle comprendra la situation et ne me parlera pas. Et puis nous aurons une loge." Another reason helped his decision. He was well pleased of this opportunity of offering Madame de Morel a box at the theater, without its costing anything. It was a kind of compensation. He left her in the cab while he got the order for the box, in order that she might not see it offered him, and then came to fetch her. Une autre raison décida sa résolution. Il était content de cette occasion d'offrir une loge aux Folies Bergères à Madame de Marelle sans que cela lui coûtât un sou. C'était une sorte de compensation. Il la laissa dans le fiacre en allant chercher le coupon pour qu'elle ne vît point qu'on le lui donnait, puis il vint la prendre. They went in, and were received with bows by the acting manager. An immense crowd filled the lounge, and they had great difficulty in making their way through the swarm of men and women. At length they reached the box and settled themselves in it, shut in between the motionless orchestra and the eddy of the gallery. Ils entrèrent et furent accueillis par les saluts du régisseur. Une foule énorme emplissait le promenoir et ils eurent beaucoup de peine à se frayer un passage au milieu de cette cohue d'hommes et de femmes. Ils gagnèrent enfin leur loge et s'y installèrent, fermés entre l'orchestre immobile et le tourbillon de la galerie. But Madame de Morel rarely glanced at the stage. Wholly taken up with the women promenading behind her back, she constantly turned round to look at them, with a longing to touch them, to feel their bodices, their skirts, their hair, to know what these creatures were made of. Mais Madame de Marelle ne regardait guère la scène, uniquement préoccupée des femmes qui circulaient derrière elle. Elle se retournait sans cesse pour les voir, avec une envie de les toucher, de tâter leur corsage, leurs robes, leurs cheveux, pour savoir comment c'était fait, ces créatures-là. Suddenly she said, "There is a stout, dark girl who keeps watching us all the time. I thought just now that she was going to speak to us. Did you notice her?" He answered, "No, you must be mistaken." But he had already noticed her for some time back. It was Rachel who was prowling about in their neighborhood, with anger in her eyes and hard words upon her lips. Elle dit soudain, "Il y a une grosse brune, là-bas, qui nous regarde tout le temps. J'ai cru tout à l'heure qu'elle allait nous parler. L'as-tu remarqué?" Il répondit, "Non, tu te trompes." Mais il l'avait aperçue depuis longtemps déjà. C'était Rachel qui rôdait autour d'eux, avec de la colère dans les yeux et des mots durs sur les lèvres. Duroy had brushed against her in making his way through the crowd, and she had whispered, "Good evening," with a wink which signified, "I understand." But he had not replied to this mark of attention for fear of being seen by his mistress, and he had passed on coldly, with haughty look and disdainful lip. Duroy l'avait frôlé en se frayant un passage dans la foule, et elle lui avait murmuré, "Bonsoir," avec un clin d'œil qui voulait dire, "Je comprends." Mais il n'avait point répondu à cette prévenance, par crainte d'être vu de sa maîtresse, et il était passé froidement, la mine hautaine et la lèvre dédaigneuse. The woman, whom unconscious jealousy already assailed, turned back, brushed against him again, and said in louder tones, "Good evening, George." He had not answered even then. Then she made up her mind to be recognized and bowed to,
and she kept continually passing in the rear of the box, awaiting a favorable moment. La fille, que troublait déjà une jalousie inconsciente, était revenue, l'avait frôlé de nouveau et avait dit plus haut « Bonsoir, Georges ». Il n'avait point répondu encore. Alors elle s'obstina à être reconnue, saluée, et elle passait sans cesse derrière la loge, attendant un moment favorable. As soon as she saw that Madame de Morel was looking at her, she touched Duroy's shoulder, saying, "Good evening. Are you quite well?" He did not turn round, and she went on, "What, have you grown deaf since Thursday?" He did not reply, affecting a contempt which would not allow him to compromise himself even by a word with this slut. Dès qu'elle vit que Madame de Marelle la regardait, elle toucha l'épaule de Duroy avec son doigt. Bonsoir, tu vas bien? Duroy ne se retourna pas. Elle reprit. Tu es donc devenu sourd depuis jeudi. Il ne répondit point, affectant un mépris qui ne lui permettait pas de se compromettre, même d'un mot, avec cette drôlesse. She began to laugh an angry laugh, and said, "So you are dumb then? Perhaps the lady has bitten your tongue off." He made an angry movement, and exclaimed, in an exasperated tone, "What do you mean by speaking to me? Be off, or I will have you locked up." Elle se mit à rire, d'un rire méchant, et dit, Tu es donc muet? Madame t'a peut-être coupé la langue. Il fit un geste furieux et s'écria d'une voix exaspérée. Qui vous permet de me parler? Filez, ou je fais appeler les sergents de ville. Then, with fiery eye and swelling bosom, she screeched out, So that's it, is it? Ah, you lout. When a man sleeps with a woman, the least he can do is to nod to her. It is no reason, because you are with someone else, that you should cut me today. If you had only nodded to me, when I passed you just now, I should have left you alone. But you wanted to do the grand. I'll pay you out. Ah, so you won't say good evening when you meet me. Alors, l'œil en feu et la gorge gonflée, elle hurla. Ah, c'est comme ça, sale lâche. Quand on couche avec une femme, on la salue au moins. Parce que tu es avec une autre, ça n'est pas une raison pour ne pas me reconnaître aujourd'hui. Si tu m'avais seulement fait un signe quand je suis passé devant toi tout à l'heure, je t'aurais laissé tranquille. Mais tu as voulu faire le fier. Tu vas voir. Ah, tu ne me dis pas bonjour quand je te rencontre. She would have gone on for a long time, but Madame de Morel had opened the door of the box and fled through the crowd, blindly seeking the way out. Duroy started off in her rear and strove to catch her up, while Rachel, seeing them flee, yelled triumphantly, Stop her, she has stolen my sweetheart. Elle aurait continué longtemps, mais Madame de Marelle avait ouvert la porte de la loge et s'enfuyait à travers la foule, cherchant éperdument la sortie. Duroy s'élança derrière elle et s'efforçait de la rejoindre, tandis que Rachel, les voyant fuir, criait, triomphante, Arrêtez-la! Arrêtez-la! Elle m'a pris mon amant. People began to laugh. Two gentlemen for fun seized the fugitive by the shoulders and sought to bring her back, trying, too, to kiss her. But Duroy, having caught her up, freed her forcibly and led her away into the street. She jumped into an empty cab, standing at the door. He jumped in after her, and when the driver asked, Where to, sir? Replied, Wherever you like. On riait. Deux messieurs, pour rire, arrêtèrent la fugitive par les épaules et voulurent l'embrasser en prétendant la ramener. Mais Duroy, l'ayant rejointe, la dégagea violemment et l'entraîna vers la rue. Elle sauta dans un fiacre vide arrêté devant la porte. Il bondit derrière elle, et quand le cocher demanda « Où faut-il aller ?», il répondit « Où vous voudrez ». The cab slowly moved off, jolting over the paving stones. Clotilde, seized by a kind of hysterical attack, sat choking and gasping with her hands covering her face, and Duroy neither knew what to do nor what to say. At last, as he heard her sobbing, he stammered out, CLO, my dear little CLO, just listen, let me explain. It is not my fault. I used to know that woman, some time ago, you know. La voiture se mit en route en cahotant sur le pavé. Clotilde, saisie d'une espèce de crise nerveuse, restait suffoquée, haletante, les mains sur la figure. Et Duroy ne savait que faire, que dire. Enfin, comme il l'entendait plairer, il balbutia. Clo, ma petite Clo, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ma faute. Je connaissais cette femme-là autrefois, dans le temps. She suddenly took her hands from her face, and overcome by the wrath of a loving and deceitful woman, a furious wrath that enabled her to recover her speech, she pantingly jerked out, in rapid and broken sentences, Oh,
You wretch, you wretch. What a scoundrel you are, can it be possible? How? Shameful, oh Lord, how shameful. Elle découvrit brusquement sa figure. Saisie par une colère de femme amoureuse et trahie, une colère balbutiante qui lui rendait la parole, elle dit, avec des sanglots précipités et saccadés. Ah! Misérable! Misérable! Quelle fripouille tu fais! Est-ce possible? Quelle honte! Oh! Mon Dieu! Quelle honte! Then, getting angrier and angrier as her ideas grew clearer and arguments suggested themselves to her, she went on, It was with my money you paid her, wasn't it? And I was giving him money, for that creature. Oh, the scoundrel. She seemed for a few minutes to be seeking some stronger expression that would not come, and then all at once she spat out, as it were, the words, Oh, you swine, you swine, you swine, you paid her with my money, you swine, you swine. Puis, s'exaltant de plus en plus, à mesure que ses idées s'éclaircissaient et que ses griefs grandissaient, c'est avec mon argent que tu la payais, n'est-ce pas? Et c'est moi qui donnais de l'argent pour cette traînée. Ah! L'infâme! Elle chercha quelques instants, puis avec une violente fureur. Oh! Le cochon! Le cochon! Il la payait avec mon argent. Ah! Le cochon! She could not think of anything else and kept repeating, You swine, you swine. Suddenly she leant out of the window, and catching the driver by the sleeve, cried, Stop, and opening the door, sprang out. George wanted to follow, but she cried, I won't have you get out, in such loud tones that the passers-by began to gather about her, and Duroy did not move for fear of a scandal. Elle ne trouvait plus autre chose et répétait toujours, Ah, le cochon, le cochon. Soudain, elle se pencha dehors et saisissant le cocher par sa manche, arrêtez. Puis, ouvrant la portière, elle sauta sur le trottoir. Georges voulut la suivre, mais elle cria, Je te défends de descendre, si haut que les passants s'attroupèrent, et Duroy ne bougea point par crainte du scandale. She took her purse from her pocket and looked for some change by the light of the cab lantern. Then, taking 2 francs 50 centimes, she put them in the driver's hand, saying in ringing tones, There is your fare, I pay you. Now take this blackguard to the Rue Boursault, Batignolles. Mirth was aroused in the group surrounding her. A gentleman said, Well done, little woman, and a young rapscallion standing close to the cab thrust his head into the open door and sang out, in shrill tones, Good night, lovey. Then the cab started off again, followed by a burst of laughter. Elle tira sa bourse de sa poche et chercha de la monnaie à la lueur du falot. Puis, ayant pris 2 francs 50, elle les mit dans la main du cocher en disant d'une voix sonore, Tenez, voilà votre course. Et reconduisez-moi ce salaud-là rue Boursault, au Batignolles. Une gaieté courut dans le groupe qui l'entourait. Un monsieur dit, Bravo, la petite. Un gamin s'écria, Bonsoir, Irma. Et la voiture se remit en marche suivie par les rires. Georges Duroy woke up chapfallen the next morning. He dressed himself slowly, and then sat down at his window, and began to reflect. Georges Duroy se réveilla le lendemain matin tout penaud. Il s'habilla lentement, puis s'assit à sa fenêtre et se mit à réfléchir. He felt a kind of aching sensation all over, just as though he had received a drubbing overnight. At last the necessity of finding some money spurred him up, and he went first to Forestier. Il éprouvait une sorte de courbature générale, comme s'il avait reçu une volée de coups pendant la nuit. Enfin, la nécessité de trouver de l'argent le stimula, et il alla d'abord chez Forestier. His friend received him in his study, with his feet on the fender. What has brought you out so early? Said he. A very serious matter, a debt of honor. Son ami le reçut dans son cabinet, les pieds sur les chenets. Qu'est-ce qui t'amène de si bonne heure? Dit-il. Une affaire très grave, une dette d'honneur. At play. He hesitated a moment, and then said, At play. Heavy. 500 francs. He only owed 280. Au jeu. Il hésita un moment, puis dit, Au jeu. Gros. 500 francs. Il ne devait que 280. Forestier, skeptical on the point, inquired, Whom do you owe it to? Duroy could not answer right off. To a Monsieur de Carleville. Ah, and where does he live? At. Forestier, sceptique sur ce point, demanda, À qui devez-vous cela? Duroy ne put répondre tout de suite. À Monsieur de Carleville. Ah, et où demeure-t-il? Ah.
Forestier began to laugh. Number aught, Nowhere Street, eh? I know that gentleman, my dear fellow. If you want 20 francs, I have still that much at your service, but no more. Forestier se mit à rire. Numéro 0, rue du Néant, hein? Je connais ce monsieur-là, mon cher. Si tu veux 20 francs, j'ai encore cela à ton service, mais pas davantage. Duroy took the offered louis. Then he went from door to door among the people he knew, and wound up by having collected at about 5 o'clock the sum of 80 francs. Duroy prit le louis offered. Puis il alla de porte en porte chez les gens qu'il connaissait et finit par avoir recueilli vers 5 heures la somme de 80 francs. And he still needed 200 more. He made up his mind, and keeping for himself what he had thus gleaned, murmured, "Bah, I am not going to put myself out for that cat. I will pay her when I can." Et il lui fallait encore 200 francs. Il prit son parti, et gardant pour lui ce qu'il avait ainsi glané, murmura, "Bah, je ne vais pas me mettre en quatre pour cette garce. Je la paierai quand je pourrai." For a fortnight he lived regularly, economically, and chastely, his mind filled with energetic resolves. Then he was seized with a strong longing for love. Pendant 15 jours, il vécut régulièrement, économiquement et chastement, l'esprit plein de résolutions énergiques. Puis il fut pris d'un ardent besoin d'amour. It seemed to him that several years had passed since he last clasped a woman in his arms, and like the sailor who goes wild on seeing land, every passing petticoat made him quiver. Il lui semblait que plusieurs années s'étaient écoulées depuis qu'il avait serré une femme dans ses bras, et comme le marin qui s'affole en voyant la terre, tout jupon qui passait le faisait frémir. So he went one evening to the Foley's Bergera in the hope of finding Rachel. He caught sight of her indeed, directly he entered, for she scarcely went elsewhere, and went up to her smiling with outstretched hand. Il alla donc un soir aux Folies Bergères dans l'espoir de trouver Rachel. Il l'aperçut en effet dès qu'il entra, car elle n'allait guère ailleurs, et s'approcha d'elle en souriant, la main tendue. But she merely looked him down from head to foot, saying, "What do you want with me?" He tried to laugh it off with, "Come, don't be stuck up." She turned on her heels, saying, "I don't associate with ponces." Mais elle se contenta de le toiser de la tête aux pieds, en disant, "Qu'est-ce que vous me voulez?" Il essaya de rire. "Allons, ne fais donc pas la fière." Elle lui tourna les talons en déclarant, "Je ne fréquente pas les souteneurs." She had picked out the bitterest insult. He felt the blood rush to his face, and went home alone. Elle avait choisi l'injure la plus cruelle. Il sentit le sang lui monter au visage et rentra seul chez lui. Forestier, ill, weak, always coughing, led him a hard life at the paper, and seemed to rack his brain to find him tiresome jobs. Forestier, malade, affaibli, toussant sans cesse, lui menait la vie d'Hureau. Journal, et semblait se creuser la cervelle pour lui trouver des besognes ennuyeuses. One day, even in a moment of nervous irritation, and after a long fit of coughing, as Duroy had not brought him a piece of information he wanted, he growled out, "Confound it! You are a bigger fool than I thought." Un jour même, dans un moment d'irritation nerveuse et après une longue quinte de tout, comme Duroy ne lui apportait point un renseignement qu'il demandait, il grogna, "Crébleu! Tu es plus bête que je ne croyais." The other almost struck him, but restrained himself, and went away muttering, "I'll manage to pay you out some day." An idea shot through his mind, and he added, "I will make a cuckold of you, old fellow." And he took himself off, rubbing his hands, delighted at this project. L'autre faillit le frapper, mais se contint, et sortit en murmurant, "J'aurai ma revanche." Une idée lui traversa l'esprit, et il ajouta, "Je te ferai cocu, mon vieux." Et il s'en alla, se frottant les mains, ravi de ce projet. He resolved to set about it the very next day. He paid Madame Forestier a visit as a reconnaissance. He found her lying at full length on a couch, reading a book. Il résolut de s'y mettre dès le lendemain. Il rendit visite à Madame Forestier en reconnaissance. Il la trouva étendue tout au long sur une chaise longue, lisant un livre. She held out her hand without rising, merely turning her head, and said, "Good day, pretty boy." He felt as though he had received a blow. "Why do you call me that?" he said. Elle lui tendit la main sans se lever, tournant seulement la tête, et dit, "Bonjour, Bel Ami." Il se sentit comme frappé. "Pourquoi m'appelez-vous ainsi?" dit-il. She replied with a smile, "I saw Madame de Morel the other day,
and learned how you had been baptized at her place. He felt reassured by her amiable air. Besides, what was there for him to be afraid of? Elle répondit en souriant, J'ai vu Madame de Marelle l'autre jour, et j'ai appris comment on vous avait baptisé chez elle. Il se rassura, voyant son air aimable. D'ailleurs, de quoi aurait-il eu peur? She resumed, You spoil her. As to me, people come to see me when they think of it, the 32nd of the month, or something like it. Elle reprit, Vous la gâtez. Quant à moi, on vient me voir quand on y pense, le 32 du mois, ou quelque chose comme ça. He sat down near her, and regarded her with a new species of curiosity, the curiosity of the amateur, who is bargain hunting. She was charming, a soft and tender blonde, made for caresses, and he thought, She is better than the other, certainly. Il s'assit près d'elle et la regarda avec une curiosité nouvelle, une curiosité d'amateur qui fait emplette. Elle était charmante, blonde, grasse et fine, faite pour les caresses, et il pensa, Elle vaut mieux que l'autre, certainement. He did not doubt his success. It seemed to him that he had only to stretch out his hand and take her, as one gathers a fruit. Il ne doutait point du succès, il lui semblait qu'il n'aurait qu'à étendre la main pour la prendre, comme on cueille un fruit. He said resolutely, I did not come to see you because it was better so. She asked without understanding, What? Why? No, not at all. Because I am in love with you, oh. Only a little. And I do not want to be head over ears. Il dit résolument, Je ne venais point vous voir, parce que cela valait mieux. Elle demanda, sans comprendre, comment? Pourquoi? Pourquoi? Vous ne devinez pas? Non, pas du tout. Parce que je suis amoureux de vous. Oh, un peu seulement, et que je ne veux pas le devenir tout à fait. She seemed neither astonished, nor shocked, nor flattered. She went on, smiling the same indifferent smile, and replied with the same tranquillity, Oh, you can come all the same. No one is in love with me long. Elle ne parut ni étonnée, ni fâchée, ni flattée. Elle continua de sourire du même sourire indifférent, et répondit avec tranquillité, Oh, vous pouvez venir tout de même. On n'est jamais amoureux de moi longtemps. He was surprised, more by the tone than by the words, and asked, Why not? Because it is useless. I let this be understood at once. If you had told me of your fear before, I should have reassured you, and invited you, on the contrary, to come as often as possible. Il fut surpris du ton plus que des paroles, et demanda, Pourquoi cela? Parce que c'est inutile. Je le fais comprendre tout de suite. Si vous m'aviez dit votre crainte plus tôt, je vous aurais rassuré et prié au contraire de venir le plus souvent possible. He exclaimed in a pathetic tone, Can we command our feelings? She turned towards him. My dear friend, for me a man in love is struck off the list of the living. He becomes idiotic, and not only idiotic, but dangerous. Il s'écria d'un ton pathétique, Peut-on commander au sentiment? Elle se tourna vers lui. Mon cher ami, pour moi, un homme amoureux est rayé du nombre des vivants. Il devient idiot, non seulement idiot, mais dangereux. I cease all intimate relations with people who are in love with me, or who pretend to be so, because they bore me in the first place, and secondly, because they are as much objects of suspicion to me as a mad dog, which may have a fit of biting. Je cesse toute relation intime avec les gens qui m'aiment d'amour ou qui le prétendent, d'abord parce qu'ils m'ennuient, ensuite parce qu'ils me sont suspects comme un chien qui a la rage et qui peut mordre. I therefore put them into a kind of moral quarantine until their illness is over. Do not forget this. I know very well that in your case love is only a species of appetite, while with me it would be, on the contrary, a kind of communion of souls, which does not enter into a man's religion. Je les mets donc en quarantaine morale jusqu'à ce que leur maladie soit passée. N'oubliez point cela. Je sais bien que chez vous l'amour n'est qu'une espèce d'appétit, tandis que chez moi ce serait, au contraire, une sorte de communion des âmes qui n'entre point dans la religion de l'homme. You understand its letter, and its spirit, but look me well in the face. She no longer smiled. Her face was calm and cold, and she continued emphatically, I will never, never be your mistress. You understand. It is therefore absolutely useless, it would even be hurtful, for you to persist in this desire. Vous en comprenez la lettre et l'esprit. Mais regardez-moi bien en face.
Elle ne souriait plus. Elle avait un visage calme et froid, et elle reprit en appuyant sur les mots. Je ne serai jamais, jamais votre maîtresse, entendez-vous. Il est donc absolument inutile. Il serait même mauvais que vous persistiez dans ce désir. And now that the operation is over, will you agree to be friends, good friends, real friends? I mean, without any mental reservation. He had understood that any attempt would be useless in face of this irrevocable sentence. Et maintenant que l'opération est finie, voulez-vous que nous soyons amis, bien amis, de vrais amis, j'entends, sans arrière-pensée. Il avait compris qu'il ne fallait point insister devant cette condamnation sans appel. He made up his mind at once, frankly, and, delighted at being able to secure this ally in the battle of life, held out both hands, saying, I am yours, madam, as you will. Il prit son parti tout de suite, franchement, et, ravi de pouvoir se faire cet allié dans l'existence, il tendit ses deux mains en disant, Je suis à vous, madame, comme il vous plaira. She read the sincerity of his intention in his voice, and gave him her hands. He kissed them both, one after the other, and then said simply, as he raised his head, Ah, if I had found a woman like you, how gladly I would have married her. Elle sentit la sincérité de l'intention dans la voix et donna ses mains. Il les baisa l'une après l'autre, puis releva la tête en disant simplement, Christi, si j'avais trouvé une femme comme vous, avec quel bonheur je l'aurais épousée. She was touched this time, soothed by this phrase, as women are by the compliments which reach their hearts, and she gave him one of those rapid and grateful looks which make us their slaves. Elle fut touchée, cette fois, apaisée par cette parole comme les femmes le sont par les compliments qui leur vont au cœur, et elle lui jeta un de ces regards rapides et reconnaissants qui nous font leurs esclaves. Then, as he could find no change of subject to renew the conversation, she said softly, laying her finger on his arm, And I am going to play my part of a friend at once. You are clumsy. She hesitated a moment, and then asked, May I speak plainly? Puis, comme il ne trouvait point de transition pour renouer l'entretien, elle dit doucement, en posant le doigt sur son bras, Et je vais tout de suite jouer mon rôle d'ami. Vous êtes maladroit. Elle hésita une seconde, puis demanda, Puis-je parler librement? Yes. Quite plainly. Quite. Well, go and see Madame Walter, who greatly appreciates you, and do your best to please her. You will find a place there for your compliments, although she is virtuous. You understand me? Perfectly virtuous. Oui. Tout à fait librement, tout à fait. Eh bien, allez voir Madame Walter, qui vous apprécie beaucoup, et plaisez-lui. Vous y trouverez place pour vos compliments, bien qu'elle soit vertueuse, entendez-moi bien, parfaitement vertueuse. Oh, there is no hope of poaching there either. You may find something. Better, though, by showing yourself. I know that you still hold an inferior position on the paper. But do not be afraid. They receive all their staff with the same kindness. Go there, believe me. Oh, il n'y a pas d'espoir de braconnage de ce côté-là non plus. Vous y trouverez mieux peut-être en vous montrant. Je sais que vous tenez encore une place inférieure au journal. Mais n'ayez pas peur, ils reçoivent leur rédaction avec la même bienveillance. Allez-y, croyez-moi. He said with a smile, Thanks, you are an angel, a guardian angel. They spoke of one thing and another. He stayed for some time, wishing to prove that he took pleasure in being with her, and on leaving remarked, It is understood then that we are friends. Il dit en souriant, Merci, vous êtes un ange gardien. Ils parlèrent de choses et d'autres. Il resta longtemps, voulant prouver qu'il prenait plaisir à se trouver près d'elle, et en partant il déclara, C'est entendu, nous sommes amis? It is. As he had noted the effect of the compliment he had paid her shortly before, he seconded it by adding, And if ever you become a widow, I enter the lists. Then he hurried away, so as not to give her time to get angry. C'est entendu. Comme il avait remarqué l'effet du compliment de tout à l'heure, il l'appuya en ajoutant, Et si jamais vous devenez veuve, je me mets sur les rangs. Puis il se sauva très vite pour ne pas lui laisser le temps de se fâcher. A visit to Madame Walter was rather awkward for Duroy, for he had not been authorized to call, and he did not want to commit a blunder. The governor displayed some goodwill towards him, appreciated his services, and employed him by preference on difficult jobs. So why should he not profit by this favor to enter the house?
Une visite à Madame Walter était assez délicate pour Duroy, car il n'avait point été autorisé à se présenter et il ne voulait pas commettre d'impair. Le patron lui témoignait de la bienveillance, appréciait ses services, l'employait de préférence aux besognes difficiles, pourquoi ne profiterait-il pas de cette faveur pour pénétrer dans la maison? One day, then, having risen early, he went to the market while the morning sales were in progress, and for 10 francs obtained a score of splendid pears. Un jour donc, s'étant levé de bonne heure, il alla aux halles pendant que se faisaient les ventes du matin, et il acquit pour 10 francs une vingtaine de poires magnifiques. Having carefully packed them in a hamper to make it appear that they had come from a distance, he left them with the doorkeeper at Madame Walter's with his card, on which he had written, Georges Duroy begs Madame Walter to accept a little fruit which he received this morning from Normandy. Les ayant fait emballer soigneusement dans une bourriche pour simuler un envoi, il les déposa chez le concierge de Madame Walter avec sa carte où il avait écrit « Georges Duroy prie Madame Walter d'accepter quelques fruits qu'il a reçus ce matin de Normandie. » He found the next morning, among his letters at the office, an envelope in reply, containing the card of Madame Walter, who thanked Monsieur Georges Duroy, and was at home every Saturday. Il trouva le lendemain, parmi ses lettres au bureau, une enveloppe contenant en retour la carte de Madame Walter qui remerciait Monsieur Georges Duroy et recevait le samedi. On the following Saturday, he called. Monsieur Walter occupied on the Boulevard Malherbe a double house, which belonged to him, and of which a part was let off, in the economical way of practical people. Le samedi suivant, il se présenta. Monsieur Walter habitait, boulevard Malherbe, un double hôtel à lui appartenant, et dont il louait une partie, par économie de bons bourgeois. A single doorkeeper, quartered between the two carriage entrances, opened the door for both landlord and tenant, and imparted to each of the entrances an air of wealth by his get-up, like a beadle, his big calves in white stockings, and his coat with gilt buttons and scarlet facings. Un seul concierge, établi entre les deux portes cochères, ouvrait aux propriétaires et locataires, et donnait à chacune des entrées un grand air cossu par sa belle prestance de Suisse, ses gros mollets en bas blancs et sa livrée à boutons d'or et à parements rouges. The reception rooms were on the first floor, preceded by an anteroom hung with tapestry, and shut in by curtains over the doorways. 2 footmen were dozing on benches. One of them took Duroy's overcoat, and the other relieved him of his cane, opened the door, advanced a few steps in front of the visitor, and then drawing aside, let him pass, calling out his name, into an empty room. Les salons de réception étaient au premier étage, précédés d'un antichambre tendu de tapisserie et fermé par des portières. 2 valets sommeillaient sur des sièges. L'un d'eux prit le par-dessus de Duroy, l'autre s'empara de sa canne, ouvrit une porte, devança de quelques pas le visiteur, puis s'effaçant, le laissa passer en criant son nom dans un salon vide. The young fellow, somewhat embarrassed, looked round on all sides when he perceived in a glass some people sitting down who seemed very far off. He was at sea at first as to the direction in which they were, the mirror having deceived his eyes. Le jeune homme, un peu embarrassé, regardait de tous les côtés, quand il aperçut dans une glace des gens assis qui semblaient fort loin. Il se trompa d'abord de direction, le miroir ayant trompé ses yeux. Then he passed through 2 empty drawing rooms and reached a small boudoir, hung with blue silk, where 4 ladies were chatting round a table bearing cups of tea. Puis il traversa 2 salons vides et arriva dans un petit boudoir tendu de soie bleue où 4 dames causaient autour d'une table chargée de tasses. Despite the assurance he had acquired in course of his Parisian life, and above all in his career as a reporter, which constantly brought him into contact with important personages, Duroy felt somewhat intimidated by the get-up of the entrance and the passage through the deserted drawing-room. Malgré l'assurance qu'il avait acquise dans son existence parisienne et surtout dans son métier de reporter qui le mettait sans cesse en contact avec des personnages marquants, Duroy se sentit un peu intimidé par la mise en scène de l'entrée et par la traversée des salons déserts. He stammered, "Madam, I have ventured," as his eyes sought the mistress of the house. She held out her hand, which he took with a bow, and having remarked, "You are very kind, sir, to call and see me," she pointed to a chair, in seeking to sit down in which he almost fell, having thought it much higher. Il balbutia, "Madame, j'ai osé," en cherchant des yeux la maîtresse de maison. Elle lui tendit la main qu'il prit en s'inclinant, et ayant dit,
Vous êtes fort aimable, monsieur, de venir me voir. Elle lui désigna un siège sur lequel il s'assit presque en tombant, l'ayant jugé beaucoup plus haut. They had become silent. One of the ladies began to talk again. It was a question of the frost, which was becoming sharper, though not enough, however, to check the epidemic of typhoid fever, nor to allow skating. On s'était tu. Une des dames reprit la conversation. Il s'agissait du froid qui devenait vif, sans être suffisant cependant pour arrêter l'épidémie de fièvre typhoïde, ni pour permettre les patinages. Everyone gave her opinion on this advent of frost in Paris. Then they expressed their preference for the different seasons, with all the trivial reasons that lie about in people's minds like dust in rooms. Chacune donna son avis sur cette venue de la gelée à Paris, puis elles exprimèrent leur préférence pour les diverses saisons avec toutes les raisons banales qui traînent dans les esprits comme la poussière dans les appartements. The faint noise made by a door caused Duroy to turn his head, and he saw in a glass a stout lady approaching. As soon as she made her appearance in the boudoir, one of the other visitors rose, shook hands and left, and the young fellow followed her black back, glittering with jet through the drawing-rooms with his eyes. Un petit bruit de porte fit tourner la tête à Duroy, et il aperçut dans une glace une grosse dame qui s'approchait. Dès qu'elle parut dans le boudoir, une des visiteuses se leva, serra les mains et partit, et le jeune homme suivit des yeux son dos noir chamarré de jais à travers les salons. When the agitation due to this change had subsided, they spoke, without transition, of the Morocco question and the war in the East, and also of the difficulties of England in South Africa. These ladies discussed these matters from memory, as if they had been reciting passages from a fashionable play, frequently rehearsed. Quand l'agitation de ce changement fut calmée, on parla spontanément de la question du Maroc et de la guerre d'Orient, puis des embarras de l'Angleterre dans l'Afrique australe. Ces dames traitaient ces affaires de mémoire comme si elles eussent récité une comédie de salon 1000 fois répétée. A fresh arrival took place, that of a little curly-headed blonde, which brought about the departure of a tall, thin lady of middle age. They now spoke of the chance Monsieur Linnet had of getting into the Académie Française. Une nouvelle arrivée eut lieu, celle d'une petite blonde frisée, qui détermina le départ d'une grande dame maigre et mûre. Et l'on parla des chances qu'avait M. Linnet d'entrer à l'Académie Française. The newcomer formerly believed that he would be beaten by M. Cabanon-Libes, the author of the fine dramatic adaptation of Don Quixote in verse. You know it is to be played at the Odeon next winter? Really, I shall certainly go, and see such a very excellent literary effort. La nouvelle venue pensait qu'il serait battu par M. Cabanon-Libes, l'auteur de la belle adaptation dramatique de Don Quichotte en vers. Vous savez qu'on le joue à l'Odéon l'hiver prochain. Vraiment. J'irai certainement voir un si bel effort littéraire. Madame Walter answered gracefully, with calm indifference, without ever hesitating as to what she should say, her mind being always made up beforehand. But she saw that night was coming on, and rang for the lamps, while listening to the conversation that trickled on like a stream of honey, and thinking that she had forgotten to call on the stationer about the invitation cards for her next dinner. Madame Walter répondait avec grâce, avec cette indifférence calme, sans jamais hésiter sur ce qu'elle devait dire, ayant l'esprit toujours préparé d'avance. Mais elle apercevait que la nuit venait, et elle sonna pour les lampes en écoutant le bavardage qui coulait comme un ruisseau de miel, et en pensant qu'elle avait oublié de faire une commande chez le papetier pour les cartes de son prochain dîner. She was a little too stout, though still beautiful, at the dangerous age when the general breakup is at hand. She preserved herself by dint of care, hygienic precautions, and salves for the skin. Elle était un peu trop grasse, bien que belle encore, à l'âge dangereux où la débâcle est proche. Elle se soutenait par les soins, les précautions, les hygiènes et les pâtes pour la peau. She seemed discreet in all matters, moderate and reasonable, one of those women whose mind is correctly laid out like a French garden. One walks through it with surprise, but experiencing a certain charm. Elle semblait sage en toutes choses, modérée et raisonnable, une de ces femmes dont l'esprit est bien tenu comme un jardin français. On y circule avec agrément, mais on n'y rêve point, on n'y éprouve point cette émotion troublante que donne la promenade à travers un bois d'automne. She had keen, discreet, and sound sense, that stood her instead of fancy, generosity, and affection, together with a calm kindness for everybody and everything. She noted that Duroy had not said anything, that he had not been spoken to, and that he seemed slightly ill at ease,
and as the ladies had not yet quitted the academy, that favorite subject always occupying them some time, she said, "And you who should be better informed than any one, Monsieur Duroy, who is your favorite?" Elle avait l'esprit fin, discret et bienveillant, qui lui tenait lieu de générosité, de tendresse et d'affection, avec une bonté calme pour tout et pour tous. Elle remarqua que Duroy n'avait rien dit, qu'on ne s'était point adressé à lui, et qu'il paraissait un peu gêné. Et comme ces dames ne quittaient point l'académie, sujet favori qui les occupait toujours assez longtemps, elle dit, « Et vous qui devriez être mieux renseigné que personne, Monsieur Duroy, pour qui sont vos préférences? » He replied unhesitatingly, "In this matter, madam, I should never consider the merit, always disputable, of the candidates, but their age and their state of health. I should not ask about their credentials, but their disease." Il répondit sans hésiter, "Dans cette question, madame, je ne considérerai jamais le mérite, toujours discutable, des candidats, mais leur âge et leur état de santé. Je ne m'informerai point de leurs œuvres, mais de leurs maladies. I should not seek to learn whether they have made a metrical translation of Lope de Vega, but I should take care to obtain information as to the state of their liver, their heart, their lungs, and their spinal marrow. Je ne chercherai point à savoir s'ils ont fait une traduction rimée de Lope de Vega, mais je prendrai des renseignements sur l'état de leur foie, de leur cœur, de leurs reins et de leur moelle épinière. For me, a good hypertrophy, a good aneurysm, and above all, a good beginning of locomotor ataxy, would be 100 times more valuable than 40 volumes of digressions on the idea of patriotism as embodied in barbaric poetry. Pour moi, une bonne hypertrophie, un bon anévrisme et surtout un bon commencement d'ataxie locomotrice vaudrait 100 fois mieux que 40 volumes de digressions sur l'idée de patrie dans la poésie barbare. An astonished silence followed this opinion, and Madame Walter asked with a smile, "But why?" He replied, "Because I never seek aught else than the pleasure that any one can give the ladies." Un silence étonné suivit cette opinion, et Madame Walter demanda en souriant, "Pourquoi donc?" Il répondit, "Parce que je ne cherche jamais qu'une chose en tout, le plaisir qu'on peut procurer aux dames." But, madam, the Academy only has any real interest for you when an academician dies. The more of them die, the happier you must be. But in order that they may die quickly, they must be elected sick and old. Oh, madame, l'Académie n'a vraiment d'intérêt pour vous que quand un académicien meurt. Plus il en meurt, plus vous devez être contente. Mais pour qu'il meure vite, il faut les élire malades et âgés. As they still remained somewhat surprised, he continued, "Besides, I am like you, and I like to read of the death of an academician. I at once ask myself, who will replace him? And I draw up my list. It is a game, a very pretty little game, that is played in all Parisian salons at each decease of one of the immortals, the game of death and the 40 fogies." Comme elle demeurait un peu surprise, il continua, "D'ailleurs je suis comme vous, et j'aime à lire la mort d'un académicien. Je me demande aussitôt, qui va le remplacer? Et je fais ma liste. C'est un petit jeu, un joli petit jeu qui se joue dans tous les salons parisiens à chaque décès d'immortel, le jeu de la mort et des 40 vieillards." The ladies, still slightly disconcerted, began, however, to smile, so true were his remarks. He concluded, as he rose, "It is you who really elect them, ladies, and you only elect them to see them die. Choose them old, therefore very old as possible, and do not trouble yourselves about anything else." Les dames, un peu décontenancées d'abord, commençaient cependant à sourire, tant ces remarques leur semblaient justes. Il conclut en se levant, "C'est vous qui les élisez vraiment, mesdames, et vous ne les élisez que pour les voir mourir. Choisissez-les donc vieux, très vieux, le plus vieux possible, et ne vous préoccupez de rien autre." He then retired very gracefully. As soon as he was gone, one of the ladies said, "He is very funny, that young fellow." "Who is he?" Madame Walter replied, "One of the staff of our paper, who does not do much yet, but I feel sure that he will get on." Puis il sortit fort gracieusement. Dès qu'il fut parti, une des dames dit, "Il est bien drôle, ce garçon." "Qui est-ce?" Madame Walter répondit, "Un de nos rédacteurs, qui ne fait encore que des échos, mais je suis sûr qu'il arrivera." Duroy strode gaily down the boulevard Malherbe, content with his exit and murmuring, "A capital start." He made it up with Rachel that evening. Duroy descendit gaiement le boulevard Malherbe en murmurant, "Bon début."
et il pensa à Rachel avec qui il se réconcilia le soir même. The following week 2 things happened to him. He was appointed chief reporter and invited to dinner at Madame Walter's. He saw at once a connection between these things. La semaine suivante, il lui arriva 2 choses. Il fut nommé chef des échos et invité à dîner chez Madame Walter. Il vit tout de suite une corrélation entre ces 2 nouvelles. The Vie Française was before everything a financial paper, the head of it being a financier, to whom the press and the position of a deputy served as levers. Making use of every cordiality as a weapon, he had always worked under the smiling mask of a good fellow, but he only employed men whom he had sounded, tried, and proved, whom he knew to be crafty, bold, and supple. La Vie Française était avant tout un journal financier, le patron étant un homme d'affaires pour qui la presse et la députation n'étaient que des leviers. Usant de toutes les cordialités comme d'armes, il s'était toujours montré bon compagnon avec tous, mais il n'employait que des gens qu'il avait tâtés, éprouvés, flairés, qu'il sentait retors, audacieux et souples. Duroy, appointed chief of the reporting staff, seemed to him a valuable fellow. This duty had been filled up till then by the chief sub-editor, Monsieur Boisrenard, an old journalist, as correct, punctual, and scrupulous as a clerk. Duroy, nommé chef des échos, lui paraissait un garçon précieux. Cette fonction avait été remplie jusque-là par le chef de bureau, Monsieur Boisrenard, un vieux journaliste, correct, ponctuel et scrupuleux comme un employé. In course of 30 years, he had been sub-editor of 11 different papers, without in any way modifying his way of thinking or acting. He passed from one office to another as one changes one's restaurant, scarcely noticing that the cookery was not quite the same. Depuis 30 ans, il avait été secrétaire de la rédaction de 11 journaux différents, sans modifier en rien sa manière de voir ou de faire. Il passait d'une rédaction dans l'autre comme on change de restaurant, s'apercevant à peine que la cuisine n'avait pas tout à fait le même goût. Political and religious opinions were foreign to him. He was devoted to his paper, whatever it might be, well up in his work, and valuable from his experience. He worked like a blind man who sees nothing, like a deaf man who hears nothing, and like a dumb man who never speaks of anything. Les opinions politiques et religieuses lui demeuraient étrangères. Il était dévoué au journal, quel qu'il fût, compétent dans son métier et précieux par l'expérience. Il travaillait comme un aveugle qui ne voit point, comme un sourd qui n'entend rien, et comme un muet qui ne dit jamais rien. He had, however, a strong instinct of professional loyalty, and would not stoop to what he did not think honest, and right from the special point of view of his business. Il avait cependant une grande loyauté professionnelle et ne se serait point prêté à une chose qu'il n'aurait pas jugée honnête et correcte au point de vue spécial de son métier. Monsieur Walter, who thoroughly appreciated him, had, however, often wished for another man to whom to entrust the echoes, which he held to be the very marrow of the paper. It is through them that rumors are set afloat and the public and the funds influenced. Monsieur Walter, qu'il appréciait fort, avait désiré cependant un autre homme pour lui confier les échos qu'il considérait comme la moelle du journal. C'est par eux qu'on lance les nouvelles, qu'on fait courir les bruits, qu'on agit sur le public et sur la rente. It is necessary to know how to slip the all-important matter, rather hinted at than said right out, in between the description of 2 fashionable entertainments, without appearing to intend it. It is necessary to imply a thing by judicious reservations. Let what is desired be guessed at, contradict in such a fashion as to confirm, or affirm in such a way that no one shall believe the statement. Il faut savoir glisser la chose importante, insinuée plutôt que dite, entre 2 nouvelles de théâtre, sans avoir l'air d'y toucher. Il faut, par des réticences habiles, laisser soupçonner ce qu'on veut, démentir de façon à confirmer, ou affirmer de telle sorte que personne ne croit à l'affirmation. It is necessary that in the echoes everyone shall find every day at least one line of interest, in order that everyone may read them. Everyone must be thought of, all classes, all professions, Paris and the provinces, the army and the art world, the clergy and the university, the bar and the world of gallantry. Il faut que dans les échos chacun trouve chaque jour au moins une ligne qui l'intéresse, afin que tout le monde les lise. Il faut penser à tout, à tous les mondes, à toutes les professions, à Paris et à la province, à l'armée et aux peintres, au clergé et à l'université, aux magistrats et aux courtisanes. The man who has the conduct of them,
and who commands an army of reporters, must be always on the alert and always on his guard, mistrustful, far-seeing, cunning, alert, and supple, armed with every kind of cunning, and gifted with an infallible knack of spotting false news at the first glance, of judging which is good to announce and good to hide, of divining what will catch the public, and of putting it forward in such a way as to double its effect. L'homme qui les dirige et qui commande à toute une armée de reporters doit être toujours en éveil et toujours en garde, méfiant, clairvoyant, rusé, alerte et souple, armé de toutes les ruses et doué d'un flair infaillible pour découvrir la nouvelle fausse d'un coup d'œil, pour deviner ce qui est bon à dire et bon à taire, pour savoir d'instinct ce qui portera sur le public et pour le présenter de façon à en doubler l'effet. Monsieur Boisrenard, who had in his favor the skill acquired by long habit, nevertheless lacked mastery and dash. He lacked, above all, the native cunning needed to put forth day by day the secret ideas of the manager. Monsieur Boisrenard, qui avait pour lui l'expérience acquise par une longue pratique, manquait cependant de chic et de relief. Il manquait surtout de la roublardise native qu'il faut pour exprimer chaque jour les idées secrètes du patron. Duroy could do it to perfection, and was an admirable addition to the staff. The wire pullers and real editors of the Vie Française were half a dozen deputies, interested in all the speculations brought out or backed up by the manager. Duroy l'eût fait à merveille et constituait un recrutement précieux. Les véritables et secrets rédacteurs de la Vie Française étaient une demi-douzaine de députés intéressés dans toutes les spéculations que lançait ou que soutenait le directeur. They were known in the chamber as Walter's gang, and envied because they gained money with him and through him. Forestier, the political editor, was only the man of straw of these men of business, the worker out of ideas suggested by them. On les appelait à la chambre la bande à Walter, et on les enviait parce qu'ils gagnaient de l'argent avec lui et par lui. Forestier, rédacteur politique, n'était que l'homme de paille de ces hommes d'affaires, l'exécuteur d'intentions conçues par eux. They prompted his leaders, which he always wrote at home, so as to do so in quiet, he said. But in order to give the paper a literary and truly Parisian smack, the services of two celebrated writers in different styles had been secured, Jacques Rival, a descriptive writer, and Norbert de Varenne, a poet and story writer. Il lui soufflait ses articles de fond qu'il allait toujours écrire chez lui, pour être plus tranquille, disait-il. Mais, afin de donner au journal une allure littéraire qui le classât, on y avait attaché deux écrivains connus dans deux genres différents, Jacques Rival pour les faits divers et les chroniques fantaisistes, et Norbert de Varenne pour la littérature et la poésie. To these had been added, at a cheap rate, theatrical, musical, and art critics, a law reporter, and a sporting reporter, from the mercenary tribe of all-round pressmen. Puis on avait eu, à bon marché, divers critiques, d'art, de théâtre, de musique, un rédacteur judiciaire et un chroniqueur sportif, parmi la tribu mercenaire des écrivains à la ligne. Two ladies, Pink Domino and Lily Fingers, sent in fashion articles, and dealt with questions of dress, etiquette, and society. Duroy was in all the joy of his appointment as chief of the Echoes, when he received a printed card on which he read, Monsieur and Madame Walter request the pleasure of Monsieur Gio Duroy's company at dinner, on Thursday, January 20th. Deux femmes, Domino Rose et Patte Blanche, fournissaient des articles de mode et traitaient les questions d'étiquette, de savoir-vivre, de mondanité. Et Duroy exultait d'être nommé chef des Échos quand il reçut un petit carré de carton qui portait « M et Madame Walter prient Monsieur Gio Duroy de leur faire l'honneur de venir dîner chez eux le jeudi 20 janvier. » This new mark of favor, following on the other, filled him with such joy that he kissed the invitation, as he would have done a love letter. Then he went in search of the cashier to deal with the important question of money. Cette nouvelle faveur, tombant sur l'autre, l'emplit d'une joie si vive qu'il baisa la lettre d'invitation comme il eût fait d'une lettre d'amour. Puis il alla trouver le caissier pour traiter la grosse question d'argent. A chief of the reporting staff on a Paris paper generally has his budget out of which he pays his reporters for the intelligence, important or trifling, brought in by them, as gardeners bring in their fruits to a dealer. Un chef des Échos dans un grand journal de Paris dispose généralement d'un budget sur lequel il paye les nouvelles, importantes ou minuscules, qu'on lui apporte, comme un marchand paye, aux paysans, les légumes qu'il lui porte. 1,200 francs a month were allotted at the outset to Duroy, who proposed to himself to retain a considerable share of it. The cashier, on his pressing instances, ended by advancing him 400 francs.
1200 francs par mois étaient d'abord alloués à Duroy, qui se promettait bien d'en garder une notable partie. Le caissier, sur ses instances pressantes, finit par lui avancer 400 francs. He had at first the intention of sending Madame de Morel the 280 francs he owed her, but he almost immediately reflected that he would only have 120 left, a sum utterly insufficient to carry on his new duties in suitable fashion, and so put off this resolution to a future day. Il eut d'abord l'intention d'envoyer à Madame de Marelle les 280 francs qu'il lui devait, mais il réfléchit aussitôt qu'il ne lui resterait plus que 120 francs, somme tout à fait insuffisante pour faire marcher sa nouvelle situation d'une façon convenable, et il remit cette résolution à des temps plus favorables. During a couple of days, he was engaged in settling down, for he had inherited a special table and a set of pigeonholes in the large room, serving for the whole of the staff. Pendant 2 jours, il s'occupa de son installation, car il héritait d'une table spéciale et de casiers dans la grande salle commune à toute la rédaction. He occupied one end of the room, while Boisrenard, whose head, black as a crow's, despite his age, was always bent over a sheet of paper, had the other. Il occupait un bout de cette salle, tandis que Boisrenard, dont la tête noire comme un corbeau, malgré l'âge, se penchait toujours sur du papier, tenait l'autre extrémité. The long table in the middle belonged to the staff. Generally, it served them to sit on, either with their legs dangling over the edges, or squatted like tailors in the center. La longue table du milieu appartenait aux rédacteurs du dehors. Elle leur servait généralement à s'asseoir, soit en laissant pendre leurs jambes le long des bords, soit en s'accroupissant dessus, à la turque, au milieu. Sometimes 5 or 6 would be sitting on it in that fashion, perseveringly playing cup and ball. Duroy had ended by having a taste for this amusement, and was beginning to get expert at it, under the guidance, and thanks to the advice of Saint Podden. Ils étaient parfois 5 ou 6 perchés ainsi côte à côte, qui tapaient avec acharnement des heures durant dans ce jeu patient et monotone. Duroy avait fini par prendre goût à cette distraction et commençait à devenir fort, sous la direction et grâce au conseil de Saint-Potin. Forestier, grown worse, had lent him his fine cup and ball in West Indian wood, the last he had bought, and which he found rather too heavy for him, and Duroy swung with vigorous arm the big black ball at the end of its string, counting quickly to himself. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Forestier, qui s'aggravait, lui avait prêté son bilboquet d'ébène, le dernier acheté, qu'il trouvait trop lourd maintenant, et Duroy manœuvrait d'un bras vigoureux la grosse boule noire au bout de sa ficelle, en comptant tout bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It happened precisely that for the first time he spiked the ball 20 times running, the very day that he was to dine at Madame Walter's. A good day, he thought. I am successful in everything. For skill at cup and ball really conferred a kind of superiority in the office of a vie française. Il parvint justement, pour la première fois, à faire 20 points de suite, le jour même où il devait dîner chez Madame Walter. Bon présage, pensa-t-il, je réussis en tout. Car l'adresse au bilboquet constituait vraiment une supériorité dans les bureaux de la vie française. He left the office early to have time to dress, and was going up the Rue de Londres when he saw, trotting along in front of him, a little woman whose figure recalled that of Madame de Morel. Il quitta les bureaux de bonne heure pour avoir le temps de s'habiller, et il remontait la rue de Londres, quand il aperçut devant lui une petite femme qui trottait et dont la tournure lui rappela Madame de Marelle. He felt his cheeks flush, and his heart began to beat. He crossed the road to get a view of her. She stopped in order to cross over, too. He had made a mistake and breathed again. Il sentit son cœur battre et le sang lui monter au visage. Il traversa la chaussée pour la voir de profil. Elle s'arrêta pour traverser aussi. Il s'était trompé et il respira. He had often asked how he ought to behave if he met her face to face. Should he bow, or should he seem not to have seen her? I should not see her, he thought. Il s'était souvent demandé comment il se conduirait s'il la rencontrait face à face. La saluerait-il, ou bien aurait-il l'air de ne point l'apercevoir? Je ne la verrai pas, pensa-t-il. It was cold, the gutters were frozen, and the pavement dry and gray in the gaslight. When he got home, he thought, I must change my lodgings. This is no longer good enough for me. Il faisait froid, les ruisseaux gelaient, le trottoir s'exsonnait sous les pas. Quand il fut rentré, il pensa,
Il faut que je change de logement. Ceci ne me suffit plus maintenant. He felt nervous and lively, capable of anything. And he said aloud, as he walked from his bed to the window, "It is fortune at last, it is fortune. I must write to father." Il se sentait nerveux et gai, capable de tout, et il répéta, en allant de son lit à sa fenêtre, Ça y est, il faut que j'écrive à papa." From time to time he wrote to his father, and the letter always brought happiness to the little Norman in by the roadside, at the summit of the slope overlooking Rouen and the broad valley of the Seine. Il écrivait de temps en temps à son père, et ses lettres apportaient toujours une joie vive au petit cabaret normand planté au sommet de la côte, à l'entrée du village de Canteleu, d'où l'on découvrait toute la vallée de la Seine jusqu'à Rouen. From time to time, too, he received a blue envelope addressed in a large, shaky hand, and read the same unvarying lines at the beginning of the paternal epistle. "My dear son, this leaves your mother and myself in good health. There is not much news here. I must tell you, however, etc." Il recevait aussi, de temps en temps, une enveloppe bleue dont l'adresse était tracée d'une grosse écriture tremblée, et il lisait invariablement les mêmes lignes au commencement de la lettre paternelle. "Mon cher fils, la présente est pour te dire que nous allons bien, ta mère et moi. Pas grand-chose de nouveau dans le pays. Je t'apprendrai cependant que, etc." In his heart he retained a feeling of interest for the village matters, for the news of the neighbors, and the condition of the crops. He repeated to himself, as he tied his white tie before his little looking-glass, "I must write to father tomorrow. Wouldn't the old fellow be staggered if he could see me this evening in the house I am going to? By Jove! I am going to have such a dinner as he never tasted." Il gardait au cœur un intérêt attendri pour les choses du village, pour les nouvelles des voisins et l'état des récoltes. Et il se répétait, en nouant sa cravate blanche devant sa petite glace, "Il faut que j'écrive à papa demain. Si le vieux me voyait ce soir dans la maison où je vais, Christy, je vais faire un dîner comme il n'en a jamais mangé." And he suddenly saw the dark kitchen behind the empty café, the copper stewpans casting their yellow reflections on the wall, the cat on the hearth, with her nose to the fire in sphinx-like attitude, the wooden table, greasy with thyme and spilt liquids, a soup tureen smoking upon it, and a lighted candle between two plates. Et il aperçut brusquement la cuisine sombre de là-bas, derrière le café vide, les casseroles de cuivre jetant leurs reflets jaunes le long des murs, le chat dans l'âtre, le nez au feu, en attitude de sphinx, la table de bois graissée par le temps et par les liquides répandus, une soupière fumant au milieu et une chandelle allumée entre deux assiettes. He saw them, too, his father and mother, two slow-moving peasants, eating their soup. He knew the smallest wrinkles on their old faces, the slightest movements of their arms and heads. He knew even what they talked about every evening as they sat at supper. Il les vit aussi, lui, son père et sa mère, deux paysans aux gestes lents, mangeant leur soupe. Il connaissait les moindres plis de leurs vieilles figures, les moindres mouvements de leurs bras et de leur tête. Il savait même ce qu'ils se disaient, chaque soir, en soupant face à face. He thought too, "I must really go and see them," but his toilet being ended, he blew out his light and went downstairs. Il pensa aussi, "Il faudra pourtant que j'aille les voir." Mais sa toilette étant finie, il souffla sa lumière et descendit. As he passed along, the outer boulevard girls accosted him from time to time. He replied, as he pulled away his arm, "Go to the devil," with a violent disdain, as though they had insulted him. Tout le long du boulevard extérieur, des filles l'accostèrent de temps en temps. Il répondait en dégageant son bras, "Fichez-moi donc la paix," avec un dédain violent, comme si elles l'eussent insulté. What did they take him for? Could not these hussies tell what a man was? The sensation of his dress coat, put on in order to go to dinner with such well-known and important people, inspired him with the sentiment of a new impersonality, the sense of having become another man, a man in society, genuine society. Pour qui le prenait elle? Ces rosses-là ne savaient donc point distinguer les hommes? Cette sensation de son habit, qu'il portait pour aller dîner chez des gens très riches et très connus, lui donnait le sentiment d'une personnalité nouvelle, la sensation d'être devenu un autre homme, un homme du monde, du vrai monde. He entered the ante-room, lit by tall bronze candelabra, with confidence, and handed in easy fashion his cane and overcoat to two valets, who approached. All the drawing-rooms were lit up.
Il entra dans l'antichambre éclairée par de hauts candélabres de bronze, avec assurance, et il remit d'un geste naturel sa canne et son pardessus aux deux valets qui s'approchèrent. Tous les salons étaient illuminés. Madame Walter received her guests in the second, the largest. She welcomed him with a charming smile, and he shook hands with two gentlemen who had arrived before him, Monsieur Firmin and Monsieur Laroche-Mathieu, deputies and anonymous editors of the Vie Française. Madame Walter recevait dans le second, le plus grand. Elle l'accueillit d'un sourire charmant, et il serra la main de deux messieurs arrivés avant lui, Monsieur Firmin et Monsieur Laroche-Mathieu, députés, rédacteurs anonymes de la Vie Française. Monsieur Laroche-Mathieu had a special authority at the paper, due to a great influence he enjoyed in the chamber. No one doubted his being a minister someday. Monsieur Laroche-Mathieu avait une autorité spéciale dans le journal due à une grande influence qu'il possédait à la Chambre. Personne ne doutait qu'il ne fût ministre un jour. Then came the Forestiers, the wife in pink, and looking charming. Duroy was stupefied to see her on terms of intimacy with the two deputies. Puis vinrent les Forestiers, la femme en rose et charmante. Duroy fut stupéfait de la voir si intime avec les deux députés. Let me continue with the translation. I need to make sure each segment is between 20 to 60 words and consists of complete sentences. She chatted in low tones beside the fireplace for more than 5 minutes with Monsieur Laroche-Mathieu. That's about 15 words, so I need to add more. She chatted in low tones beside the fireplace for more than 5 minutes with Monsieur Laroche-Mathieu. Charles seemed worn out. He had grown much thinner during the past month, and coughed incessantly as he repeated, "I must make up my mind to finish the winter in the South." Let me count. She one chatted 2 in 3 low 4, tones 5 beside 6, the 7 fireplace 8, for 9 more 10, then 11 5 12 minutes 13, with 14 Monsieur 15, Laroche-Mathieu 16. Charles 17, seemed 18, worn 19 out 20. He 21. Had 22 grown 23, much 24, thinner 25, during 26, the 27, past 28 month 29, and 30 coughed 31, incessantly 32, as 33, he 34, repeated 35, I 36, must 37, make 38 up 39, my 40 mine 41, to 42. Finish 43, the 44 winter 45, in 46, the 47 south 48. That's 48 words, which is within the range. She chatted in low tones beside the fireplace for more than 5 minutes with Monsieur Laroche-Mathieu. Charles seemed worn out. He had grown much thinner during the past month and coughed incessantly as he repeated, "I must make up my mind to finish the winter in the South." Elle causa tout bas, près de la cheminée, plus de 5 minutes, avec Monsieur Laroche-Mathieu. Charles semblait exténué. Il avait maigri effroyablement depuis un mois, il toussait sans cesse en répétant, "Il faut que je me décide à aller finir l'hiver dans le Midi." Norbert de Varenne and Jacques Rival made their appearance together. Then a door having opened at the further end of the room, Monsieur Walter came in with 2 tall young girls, of from 16 to 18, one ugly and the other pretty. Norbert de Varenne et Jacques Rival arrivèrent ensemble. Puis une porte s'étant ouverte au fond de l'appartement. Monsieur Walter parut avec 2 grandes jeunes filles de 16 à 18 ans, l'une laide et l'autre jolie. Duroy knew that the governor was the father of a family, but he was struck with astonishment. He had never thought of his daughters, save as one thinks of distant countries which one will never see. Duroy savait bien que le patron était père de famille, mais il demeura saisi. Il n'avait jamais songé aux filles de son directeur que comme on songe aux pays lointains qu'on ne verra jamais. And then he had fancied them quite young, and here they were grown-up women. They held out their hands to him after being introduced, and then went and sat down at a little table, without doubt reserved to them, at which they began to turn over a number of reels of silk in a work-basket. Et puis se les étaient figurés enfants, et voilà qu'elles étaient femmes. Il en éprouvait cette sensation d'étonnement qu'on a devant les choses extraordinaires, inattendues. Elles lui tendirent la main, l'une après l'autre, après avoir été présentées, et elles allèrent s'asseoir à une petite table qui leur était réservée sans doute, où elles se mirent à feuilleter un album. They were still awaiting someone, and all were silent with that sense of oppression preceding dinners,
between people who do not find themselves in the same mental atmosphere after the different occupations of the day. On attendait encore quelqu'un, et on demeurait silencieux dans cette sorte d'embarras qui précède les dîners entre gens qui ne se trouvent pas dans la même atmosphère d'esprit après les occupations différentes de la journée. Duroy, having, for want of occupation, raised his eyes towards the wall, Monsieur Walter called to him from a distance, with an evident wish to show off his property. "Are you looking at my pictures? I will show them to you." And he took a lamp, so that the details might be distinguished. Duroy ayant levé les yeux vers la muraille par désœuvrement, M. Walter lui cria de loin, avec un désir visible de faire valoir sa richesse. "Vous regardez mes tableaux? Je vais vous les montrer." Et il prit une lampe pour qu'on pût distinguer les détails. "Here we have landscapes," said he. In the center of the wall was a large canvas by Guillemet, a bit of the Normandy coast under a lowering sky. "Ici," dit-il, "c'est le paysage." Au milieu du panneau, une grande toile de Guillemet représentait une plage de Normandie sous un ciel d'orage. Below, it a wood by Harpignies, and a plain in Algeria by Guillemet, with a camel on the horizon, a tall camel with long legs, like some strange monument. Au-dessous, un bois de Harpigny, puis une plaine d'Algérie, par Guillemet encore, avec un chameau à l'horizon, un grand chameau sur ses hautes pattes, pareil à un bizarre monument. Monsieur Walter passed on to the next wall, and announced in a grave tone, like a master of the ceremonies, "High art." There were 4, a hospital visit by Gervex, a harvester by Bastien Lepage, a widow by Bouguereau, and an execution by Jean-Paul Laurens. Monsieur Walter passa au mur suivant et annonça d'un ton grave, comme un maître des cérémonies, la grande peinture. C'étaient 4 toiles, une visite d'hôpital, de Gervex, un moissonneur, de Bastien Lepage, une veuve, de Bouguereau, et une exécution, de Jean-Paul Laurens. The last work represented a Vendean priest shot against the wall of his church by a detachment of blues. A smile flitted across the governor's grave countenance as he indicated the next wall. Here the fanciful school. Cette dernière œuvre représentait un prêtre vendéen fusillé contre le mur de son église par un détachement de bleus. Un sourire passa sur la face grave du directeur quand il montra le panneau suivant. Ici, la fantaisie. First came a little canvas by Jean Biraud entitled Above and Below. It was a pretty Parisian mounting to the roof of a tramcar in motion. Her head appeared on a level with the top, and the gentlemen on the seats viewed with satisfaction the pretty face approaching them, while those standing on the platform below considered the young woman's legs with a different expression of envy and desire. C'était d'abord une petite toile de Jean Béraud intitulée Dessus et dessous. Elle représentait une jolie Parisienne montant l'escalier d'un tramway en marche. Sa tête apparaissait au niveau de l'impériale et les voyageurs assis regardaient avec des mines satisfaites cette gentille figure qui montait vers eux, tandis que les voyageurs de la plateforme inférieure contemplaient les jambes de la jeune femme avec des expressions différentes de convoitise et de désir, selon leur âge. Monsieur Walter held the lamp at arm's length and repeated, with a sly laugh, "It is funny, isn't it?" Then he lit up a Rescue, by Lambert. Monsieur Walter tenait la lampe à bout de bras et répétait en ricanant, "Celui-là est drôle, n'est-ce pas?" Puis il éclaira un sauvetage de Lambert. In the middle of a table a kitten, squatted on its haunches, was watching with astonishment and perplexity a fly drowning in a glass of water. It had its paw raised ready to fish out the insect with a rapid sweep of it. But it had not quite made up its mind. It hesitated. What would it do? Au milieu d'une table, un petit chat assis sur son derrière et immobile regardait avec étonnement et perplexité une mouche se noyer dans un verre d'eau. Il avait une patte levée, prêt à saisir l'insecte d'un coup rapide. Mais il n'osait pas. Il hésitait. Que ferait-il? Then the governor showed it a tie, the lesson, which represented a soldier in a barrack room teaching a poodle to play the drum, and said, "That is very witty." Puis le directeur montra un détail, la leçon, qui représentait un soldat dans une caserne apprenant à un caniche à battre du tambour, et il déclara, "Celui-ci est très spirituel." Duroy laughed a laugh of approbation and exclaimed, "It is charming charm." He stopped short on hearing, behind him the voice of Madame de Morel, who had just come in. Duroy riait d'un rire d'approbation et s'exclamait, "C'est charmant? Charmant." Il s'arrêta net, entendant derrière lui la voix de Madame de Morel, qui venait d'entrer.
The governor continued to light up the pictures as he explained them. He now showed a watercolor by Maurice Loire, The Obstacle. It was a sedan chair checked on its way, the street being blocked by a fight between two laborers, two fellows struggling like Hercules. Le directeur continua à éclairer les toiles en les expliquant. Il montrait maintenant une aquarelle de Maurice Leloir, L'Obstacle. C'était une chaise à porteurs arrêtés, la rue étant barrée par une bataille entre deux ouvriers, deux gaillards luttant comme des Hercules. From out of the window of the chair peered the head of a charming woman, who watched without impatience, without alarm, and with a certain admiration, the combat of these two brutes. Et par la portière de la chaise apparaissait la tête d'une jolie femme qui regardait, sans impatience, sans peur, et avec une certaine admiration, le combat de ces deux brutes. Monsieur Walter continued, I have others in the adjoining rooms, but they are by less known men. I buy of the young artists now, the very young ones, and hang their works in the more private rooms until they become known. Monsieur Walter reprit, Maintenant j'en ai d'autres dans les salons suivants, mais ils sont de peintres moins connus, moins classés. J'achète du jeune talent, du tout jeune talent, et je les remise dans mes appartements intimes en attendant le moment de les descendre ici. He then went on in a low tone, Now is the time to buy. The painters are all dying of hunger. They have not a sou, not a sou. Puis il ajouta, baissant la voix, C'est le moment d'acheter. Les artistes crèvent de faim. Ils n'ont pas le sou, pas le sou. But Duroy saw nothing, and heard without understanding. Madame de Morel was there behind him. What ought he to do? If he spoke to her, might she not turn her back on him, or treat him with insolence? If he did not approach her, what would people think? Mais Duroy ne voyait rien et n'entendait pas, ayant l'esprit bouleversé. Madame de Marelle était là, derrière lui. Que devait-il faire? S'il l'abordait, ne lui tournerait-elle pas le dos? S'il ne l'approchait point, que penserait-on? He said to himself, I will gain time at any rate. He was so moved that for a moment he thought of feigning a sudden illness, which would allow him to withdraw. Il se dit, je vais toujours gagner du temps. Il était si ému qu'il eut envie de feindre un malaise subit qui lui permettrait de s'en aller. The examination of the walls was over. The governor went to put down his lamp and welcome the last comer, while Duroy began to re-examine the pictures, as if he could not tire of admiring them. La visite des murailles était finie. Le directeur alla reposer sa lampe et saluer la dernière venue, tandis que Duroy se remit à contempler les toiles comme s'il ne se fût point lassé de les admirer. He was quite upset. What should he do? Madame Forestier called to him. Monsieur Duroy. He went to her. It was to speak to him of a friend of hers who was about to give a fete, and who would like to have a line to that effect in the Vie Française. Il avait l'esprit en détresse. Que faire? Madame Forestier l'appela. Monsieur Duroy. Il accourut. Elle voulait lui recommander une amie qui donnait une fête et désirait un écho dans la vie française. He gasped out, Certainly, madame, certainly. Madame de Morel was now quite close to him. He dared not turn round to go away. All at once he thought he was going mad. She had said aloud, Good evening, pretty boy. So you no longer recognize me. Il balbutia, Mais certainement, madame, certainement. Madame de Marelle était maintenant tout près de lui. Il n'osait point se retourner pour s'en aller. Tout à coup, il crut devenir fou. Elle venait de dire à haute voix. Bonjour, Bel Ami. Vous ne me reconnaissez donc plus? He rapidly turned on his heels. She stood before him smiling, her eyes beaming with sprightliness and affection, and held out her hand. Il pivota rapidement sur ses talons. Elle était debout devant lui, souriante, les yeux brillants de malice et d'affection, et elle lui tendait la main. He took it tremblingly, still fearing some trick, some perfidy. She added calmly, What has become of you? One no longer sees anything of you. Il la prit en tremblant, s'attendant encore à quelque esclandre, à quelque perfidie. Elle reprit tranquillement. Qu'est-ce que vous devenez? On ne vous voit plus. He stammered, without being able to recover his coolness. I have a great deal to do, madam, a great deal to do. Monsieur Walter has entrusted me with new duties, which give me a great deal of occupation. Il balbutiait, sans parvenir à reprendre son aplomb. J'ai eu beaucoup d'occupation, madame, beaucoup d'occupation.
Monsieur Walter m'a confié de nouveaux services qui me donnent énormément de travail. She replied, still looking him in the face, but without his being able to discover anything save goodwill in her glance. I know it. But that is no reason for forgetting your friends. Elle répliqua en le regardant toujours en face et sans qu'il pût rien découvrir de mauvais dans ce regard. Je le sais. Mais ce n'est pas une raison pour oublier vos amis. They were separated by a lady who came in, with red arms and red face. A stout lady in a very low dress got up with pretentiousness, and walking so heavily that one guessed by her motions the size and weight of her legs. Ils furent séparés par une dame qui entrait, une dame aux bras rouges et à la poitrine rouge, une grosse dame en toilette très décolletée, très parée, et qui marchait si lourdement qu'on devinait, rien qu'à ses mouvements, la pesanteur de ses jambes. As she seemed to be treated with great attention, Duroy asked Madame Forestier, "Who is that lady?" "The Viscountess de Percimer, who signs her articles Lily Fingers." Comme elle paraissait être reçue avec beaucoup d'égards, Duroy demanda à Madame Forestier, "Quelle est cette dame?" "La Vicomtesse de Percimer, celle qui signe patte blanche." He was astounded, and seized on by an inclination to laugh. Lily Fingers. Lily Fingers, and I imagined her young like yourself. So that is Lily Fingers. That is very funny, very funny. Il demeura stupéfait et fut pris d'une envie de rire. Patte blanche. Patte blanche. Et moi qui me la figurais jeune comme vous. Alors, c'est ça, patte blanche. Oh. C'est impayable, c'est impayable. A servant appeared in the doorway and announced dinner. The dinner was commonplace and lively, one of those dinners at which people talk about everything, without saying anything. Un domestique parut dans la porte et annonça, "Madame est servie." Et on passa dans la salle à manger. Le dîner fut banal et gai, un de ces dîners où l'on parle de tout sans rien dire. Duroy found himself between the elder daughter of the master of the house, the ugly one, Mademoiselle Rose, and Madame de Morel. The neighborhood of the latter made him feel very ill at ease, although she seemed very much at her ease, and chatted with her usual vivacity. Duroy se trouvait entre la fille aînée des Walter, la laide, Mademoiselle Rose et Madame de Morel. Cette voisine le gênait un peu, bien qu'elle parût fort à son aise et causât avec sa verve ordinaire. He was troubled at first, constrained, hesitating, like a musician who has lost the keynote. By degrees, however, he recovered his assurance, and their eyes continually meeting questioned one another, exchanging looks in an intimate, almost sensual, fashion as of old. Il fut d'abord troublé, contraint, hésitant, comme un musicien qui aurait perdu le ton. Peu à peu, cependant, l'assurance lui revint, et leurs regards se rencontrant sans cesse s'interrogeaient, se mêlaient dans une intimité presque sensuelle comme autrefois. All at once he thought he felt something brush against his foot under the table. He softly pushed forward his leg and encountered that of his neighbor, which did not shrink from the contact. Tout à coup, il crut sentir quelque chose l'effleurer sous la table, et il avança doucement sa jambe qui rencontra celle de sa voisine. Elle ne se déroba point à ce contact. They did not speak, each being at that moment turned towards their neighbor. Duroy, his heart beating, pushed a little harder with his knee. A slight pressure replied to him. Then he understood that their loves were beginning anew. Ils ne se parlaient point, étant tournés chacun vers son autre voisin. Duroy, le cœur battant, poussa un peu plus fort. Une pression légère lui répondit. Alors il comprit que leurs amours recommençaient. What did they say then? Not much, but their lips quivered every time that they looked at one another. The young fellow, however, wishing to do the amiable to his employer's daughter, spoke to her from time to time. Que se dirent-ils ensuite? Pas grand-chose, mais leurs lèvres frémissaient chaque fois qu'ils se regardaient. Le jeune homme, cependant, voulant être aimable pour la fille de son patron, s'entretint avec elle par moments. She replied as the mother would have done, never hesitating as to what she should say. On the right of Monsieur Walter, the Viscountess de Percimer gave herself the airs of a princess, and Duroy, amused at watching her, said in a low voice to Madame de Morel, "Do you know the other, the one who signs herself Pink Domino?" Elle répondait comme aurait fait sa mère, ne s'embarrassant jamais pour chercher ses phrases. À la droite de Monsieur Walter, la Vicomtesse de Percimer prenait des airs de princesse, et Duroy, s'amusant à la regarder, dit tout bas à Madame de Morel, « Connaissez-vous l'autre,
Celle qui signe Domino Rose? Yes, very well, the Baroness Deliver. Is she of the same breed? No, but quite as funny. A tall, dried-up woman of 60, false curls, projecting teeth, ideas dating from the Restoration, and toilets of the same epoch. Oui, parfaitement. La Baronne de Livard. Est-elle du même tonneau? Non, mais aussi drôle. Une grande sèche de 60 ans, fausse boucle, dont à l'anglaise, esprit de la Restauration et toilette de même époque. Where did they unearth these literary phenomena? The scattered waifs of the nobility are always sheltered by enriched cits. No other reason? None. Où ont-ils déniché ces phénomènes littéraires? Dans les épaves de la noblesse, on trouve toujours asile chez les parvenus de la finance. Pas d'autre raison. Aucune autre. Then a political discussion began between the master of the house, the two deputies, Norbert de Varenne and Jacques Rival, and lasted till dessert. Alors commença entre le maître de maison, les deux députés, Norbert de Varenne et Jacques Rival, une de ces conversations politiques qui durent jusqu'au dessert. When they returned to the drawing room, Duroy again approached Madame de Morel, and looking her in the eyes, said, "Shall I see you home tonight?" "No." "Why not?" Quand on repassa dans le salon, Duroy se rapprocha de nouveau de Madame de Marelle et, la regardant au fond des yeux, "Voulez-vous que je vous reconduise ce soir?" "Non." Pourquoi? Because Monsieur Laroche-Mathieu, who is my neighbor, drops me at my door every time I dine here. When shall I see you? Come and lunch with me tomorrow. Parce que Monsieur Laroche-Mathieu, qui est mon voisin, me ramène chaque fois que je dîne ici. Quand vous reverrai-je? Venez déjeuner avec moi demain. And they separated without saying anything more. Duroy did not remain late, finding the evening dull. As he went downstairs, he overtook Norbert de Varenne, who was also leaving. Et ils se séparèrent sans rien ajouter. Duroy ne resta pas tard, trouvant la soirée longue. Comme il descendait l'escalier, il rattrapa Norbert de Varenne qui descendait aussi. The old poet took him by the arm. No longer having to fear any rivalry as regards the paper, their work being essentially different, he now manifested a fatherly kindness towards the young fellow. Le vieux poète lui prit le bras. N'ayant plus à redouter de rivalité pour le journal, leur besogne étant essentiellement différente, il lui témoignait maintenant une bienveillance paternelle. "Well, will you walk home a bit of my way with me?" said he. "With pleasure, my dear master," replied Duroy. And they went out, walking slowly along the boulevard Malherbe. "Eh bien, voulez-vous faire un bout de chemin avec moi?" dit-il. "Mais avec grand plaisir, cher maître." Et ils partirent en marchant doucement sur le boulevard Malherbe. Paris was almost deserted that night, a cold night, one of those nights that seem vaster, as it were, than others, when the stars seem higher above, and the air seems to bear on its icy breath something coming from further than even the stars. Paris était presque désert cette nuit-là, une nuit froide, une de ces nuits qui semblent plus vastes que les autres, où les étoiles paraissent plus hautes, où l'air semble apporter dans sa brise glacée quelque chose venu de plus loin. Que les astres. The two men did not speak at first. Then Duroy, in order to say something, remarked, "Monsieur Laroche-Mathieu seems very intelligent and well-informed." Les deux hommes ne parlaient point d'abord. Puis Duroy, pour dire quelque chose, prononça, "Monsieur Laroche-Mathieu me paraît très intelligent et très instruit." The old poet murmured, "Do you think so?" The young fellow, surprised at this remark, hesitated in replying, "Yes. Besides, he passes for one of the most capable men in the chamber." Le vieux poète murmura, "Vous trouvez?" Le jeune homme, surpris, hésita, "Mais oui, il passe d'ailleurs pour un des hommes les plus forts de la chambre." It is possible. In the kingdom of the blind, the one-eyed man is king. All these people are commonplace because their mind is shut in between two walls, money and politics. C'est possible. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Tous ces gens-là sont médiocres parce qu'ils ont l'esprit entre deux murs, l'argent et la politique. They are dullards, my dear fellow, with whom it is impossible to talk about anything we care for. Their minds are at the bottom mud, or rather sewage, like the Seine asnières. Ce sont des cul-de-sac, mon cher, où il est impossible de causer de rien de ce qui nous plaît. Leur intelligence est à fond de vase, ou plutôt à fond d'égout, comme la Seine à Asnières. Ah,
How difficult it is to find a man with breadth of thought, one who causes you the same sensation as the breeze from across the broad ocean one breathes on the seashore. I have known some such. They are dead. Ah, qu'il est difficile de trouver un homme qui ait de l'envergure dans l'idée, qui vous donne cette sensation que vous éprouvez en face de l'océan. J'en ai connu quelques-uns. Ils sont morts. Norbert de Varenne spoke with a clear but restrained voice, which would have rung out in the silence of the night, had he given it rein. He seemed excited and sad, and went on, what matter besides a little more or less talent, since all must come to an end. Norbert de Varenne parlait d'une voix claire et un peu voilée, qui aurait sonné dans le silence de la nuit s'il l'avait forcé. Il paraissait excité et triste, et il reprit, au reste, qu'importe un peu plus ou un peu moins de talent, puisque tout doit finir. He was silent, and Duroy, who felt light-hearted that evening, said with a smile, "You are gloomy today, dear master." The poet replied, "I am always so, my lad. So will you be in a few years." Il se tut. Duroy, qui se sentait la tête gaie ce soir-là, sourit. "Vous avez du noir aujourd'hui, cher maître." Le poète reprit, "J'en ai toujours, mon enfant, et vous en aurez autant dans quelques années." Life is a hill. As long as one is climbing up, one looks towards the summit and is happy. But when one reaches the top, one suddenly perceives the descent before one, and its bottom, which is death. One climbs up slowly, but one goes down quickly. La vie est une côte. Tant qu'on monte, on regarde le sommet, et on est heureux. Mais, quand on arrive en haut, on aperçoit tout d'un coup la descente, et la fin, qui est la mort. Ça va lentement quand on monte, et ça va vite quand on descend. At your age a man is happy. He hopes for many things, which, by the way, never come to pass. At mine, one no longer expects anything but death. À votre âge, on est joyeux. On espère tant de choses qui n'arrivent jamais, d'ailleurs. Au mien, on n'attend plus rien. Que la mort. Duroy began to laugh. You make me shudder all over. Norbert de Varenne went on. No, you do not understand me now, but later on you will remember what I am saying to you at this moment. Duroy se mit à rire. Christi, vous me donnez le frisson. Norbert de Varenne reprit. Non, vous ne me comprenez pas aujourd'hui, mais vous vous rappellerez plus tard ce que je vous dis en ce moment. A day comes, and it comes early for many, when there is an end to mirth, for behind everything one looks at one sees death. You do not even understand the word. At your age it means nothing. At mine it is terrible. Un jour vient, et il vient de bonne heure pour beaucoup, où c'est fini de rire, comme on dit, parce que derrière tout ce qu'on regarde, on aperçoit la mort. Vous ne comprenez même pas ce mot-là. Vous, la mort. À votre âge, ça ne signifie rien, au mien, il est terrible. Yes, one understands it all at once. One does not know how or why. And then everything in life changes its aspect. For 15 years, I have felt death assail me, as if I bore within me some gnawing beast. Oui, on le comprend tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, à propos de rien, et alors tout change d'aspect dans l'existence. Moi, depuis 15 ans, je sens la mort qui me travaille comme si je portais en moi une bête rongeuse. I have felt myself decaying little by little, month by month, hour by hour, like a house crumbling to ruin. Death has disfigured me so completely that I do not recognize myself. Je me suis senti vieillir de mois en mois, d'heure en heure, comme si on m'eût vidé goutte à goutte. Et maintenant je ne me reconnais plus. J'ai 60 ans, mais il me semble que j'en ai 100. I have no longer anything about me of myself, of the fresh, strong man I was at 30. I have seen death whiten my black hairs, and with what skillful and spiteful slowness. Je n'ai plus rien de moi, de l'homme fort et frais que j'étais à 30 ans. J.E. L'ai vu blanchir mes cheveux noirs avec quelle lenteur sournoise et méchante. Death has taken my firm skin, my muscles, my teeth, my whole body of old, only leaving me a despairing soul, soon to be taken too. Every step brings me nearer to death. Every moment, every breath hastens his odious work. Il m'a pris ma peau ferme, mes muscles, mes dents, tout mon corps d'autrefois, ne me laissant qu'une âme désespérée qu'il va bientôt enlever aussi. Chaque pas m'approche de lui, chaque mouvement, chaque soufflade son œuvre odieuse. To breathe, sleep, drink, eat, work, dream, everything we do is to die. To live, in short, is to die.
I now see death so near that I often want to stretch my arms to push it back. Respirer, dormir, boire, manger, travailler, rêver, tout ce que nous faisons, c'est mourir. Vivre enfin, c'est mourir. Je le vois maintenant si près que j'ai souvent envie d'étendre les bras pour le repousser. I see it everywhere. The insects crushed on the path, the falling leaves, the white hair in a friend's head, rend my heart and cry to me, "Behold it! It spoils for me all I do, all I see, all that I eat and drink, all that I love. The bright moonlight, the sunrise, the broad ocean, the noble rivers, and the soft summer evening air so sweet to breathe." Je le vois partout. Les insectes écrasés sur le chemin, les feuilles qui tombent, le poil blanc dans la barbe d'un ami, me déchirent le cœur et me crient, "Le voilà!" Il gâte tout ce que je fais, tout ce que je vois, tout ce que je mange et que je bois, tout ce que j'aime, les clairs de lune, les levers de soleil, la grande mer, les beaux fleuves, et l'air tiède des soirs d'été si doux à respirer. He walked on slowly, dreaming aloud, almost forgetting that he had a listener. And no one ever returns, never. The model of a statue may be preserved, but my body, my face, my thoughts, my desires will never reappear again. Il marchait lentement, rêvant tout haut, oubliant presque qu'il avait un auditeur, et jamais personne ne revient. Jamais. On garde les moules des statues, mais mon corps, mon visage, mes pensées, mes désirs ne reparaîtront jamais. And yet millions of beings will be born with a nose, eyes, forehead, cheeks, and mouth like me, and also a soul like me, without my ever returning, without even anything recognizable of me appearing in these countless different beings. Et pourtant il naîtra des millions d'êtres qui auront comme moi un nez, des yeux, un front, des joues et une bouche, et aussi une âme comme moi, sans que jamais je reparaisse, sans même qu'on puisse reconnaître en quoi que ce soit de ces innombrables différents quelque chose de moi. What can we cling to? What can we believe in? All religions are stupid, with their puerile morality and their egoistical promises, monstrously absurd. Death alone is certain. À quoi se raccrocher? À quoi croire? Toutes les religions sont idiotes avec leur morale puérile et leurs promesses égoïstes, monstrueusement bêtes. La mort seule est certaine. He stopped, reflected for a few moments, and then, with a look of resignation, said, "I am a lost creature. I have neither father nor mother, nor sister nor brother, no wife, no children, no God." Il s'arrêta, songea quelques secondes, puis, avec un air las, "Je suis bien seul. J-N-A-I-N-I père, and I mère, and I frère, and I sir, and I femme, and I enfant, and I Dieu." He added after a pause, "I have only verse." They reached the Pont de la Concorde, crossed it in silence, and walked past the Palais Bourbon. Il ajouta, après un silence, "Je n'ai que des vers." Ils atteignirent le pont de la Concorde, le traversèrent en silence, puis longèrent le Palais Bourbon. Norbert de Varenne began to speak again, saying, "Marry, my friend, you do. Not know what it is to live alone at my age. Solitude now fills me with horrible agony. Solitude at home by the fireside of a night." Norbert de Varenne se remit à parler. "Mariez-vous, mon ami. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre seul à mon âge. La solitude me fait maintenant une peur horrible. La solitude du logis, le soir, auprès du feu." It is so profound, so sad. The silence of the room in which one dwells alone. It is not alone silence about the body, but silence about the soul. And when the furniture creaks, I shudder to the heart, for no sound but is unexpected in my gloomy dwelling. Il me semble alors que je suis seul sur la terre, affreusement seul, mais entouré de dangers vagues, de choses inconnues et terribles. La cloison qui me sépare de mon voisin inconnu me sépare plus de lui que 100 lieues. He was silent again for a moment, and then added, "When one is old it is well, all the same, to have children." They had got half-way down the rue de Bourgogne. Il se tut encore, puis reprit. "Quand on est vieux, il est bon tout de même d'avoir des enfants." Ils avaient parcouru la moitié de la rue de Bourgogne. The poet halted in front of a tall house, rang the bell, shook Duroy by the hand, and said, "Forget all this old man's doddering, youngster, and live as befits your age. Good night." Le poète s'arrêta devant une haute maison, sonna, serra la main de Duroy, et lui dit, "Oubliez tout ce radotage de vieux, jeune homme, et vivez selon votre âge. Au revoir." And he disappeared in the dark passage.
Duroy resumed his route with a pain at his heart. It seemed to him as though he had been shown a hole filled with bones, an unavoidable gulf into which all must fall one day. Et il disparut dans le couloir noir. Duroy reprit sa route, le cœur serré. Il lui semblait qu'on venait de lui montrer un trou plein d'ossements, un gouffre inévitable où il faut que tout le monde tombe un jour. He muttered, "By Jove, it can't be very lively in his place. I should not care for a front seat to see the procession of his thoughts go by. The deuce no." Il murmura, "Big, ça ne doit pas être gai chez lui. Je ne voudrais pas avoir sa place au balcon pour voir défiler ses idées. Fictor non." But having paused to allow a perfumed lady, alighting from her carriage and entering her house, to pass before him, he drew in with eager breath the scent of vervain and orris root floating in the air. Mais s'étant arrêté pour laisser passer une dame parfumée qui descendait de voiture et rentrait chez elle, il aspira délicieusement l'odeur de verveine et d'iris qui flottait. His lungs and heart throbbed suddenly with hope and joy, and the recollection of Madame de Morel, whom he was to see the next day, assailed him from head to foot. All smiled on him. Life welcomed him with kindness. How sweet was the realization of hopes. Ses poumons et son cœur frémirent tout à coup d'espoir et de joie, et le souvenir de Madame de Marelle qu'il allait revoir le lendemain l'envahit des pieds à la tête. Tout lui souriait, la vie l'accueillait avec tendresse. Comme c'était beau la réalisation des espérances. He fell asleep, intoxicated with this idea, and rose early to take a stroll down the avenue du Bois de Boulogne before keeping his appointment. Il s'endormit grisé par cette pensée et se leva de bonne heure pour faire un tour d'avenue du Bois de Boulogne avant son rendez-vous. The wind having changed, the weather had grown milder during the night, and it was as warm and as sunny as in April. All the frequenters of the Bois had sallied out that morning, yielding to the summons of a bright, clear day. Le vent ayant tourné, le temps s'était adouci pendant la nuit, et il faisait chaud et beau comme en avril. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là, cédant à l'appel d'un jour clair et tiède. Duroy walked along slowly. He passed the Arc de Triomphe and went along the main avenue. He watched the people on horseback, ladies and gentlemen, trotting and galloping, the rich folk of the world, and scarcely envied them now. Duroy marchait doucement. I'll pass a l'Arc de Triomphe et prit la Grande Avenue. Il regardait les cavaliers et les Amazones trotter et galoper, les gens riches du monde, et il ne les enviait plus guère maintenant. He knew them almost all by name, knew the amount of their fortune, and the secret history of their life, his duties having made him a kind of directory of the celebrities and the scandals of Paris. Il les connaissait presque tous de nom, savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie, son métier l'ayant fait une sorte de répertoire des célébrités et des scandales parisiens. Ladies rode past slender and sharply outlined in the dark cloth of their habits, with that proud and unassailable air many women have on horseback, and Duroy amused himself by murmuring the names, titles, and qualities of the lovers whom they had had, or who were attributed to them. Des femmes passaient, sveltes et cambrées dans leurs Amazones sombres, avec cette allure hautaine et inabordable que prennent beaucoup de femmes à cheval, et Duroy s'amusait à murmurer les noms, les titres et les qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. Sometimes, instead of saying Baron de Tanquilot, Prince de la Tour-Garand, he murmured lesbian fashion, Louise Mitchett of the vaudeville, Rose Marketon of the opera. Quelquefois, au lieu de dire le baron de Tanclos, le prince de la Tour-Guéron, il murmurait, à la manière de Lesbos, Louise Michaud, du vaudeville, Rose Marquetin, de l'opéra. The game greatly amused him, as if he had verified, beneath grave outward appearances, the deep, eternal infamy of mankind, and as if this had excited, rejoiced, and consoled him. Ce jeu l'amusait beaucoup, comme s'il eût vérifié, sous les apparences graves, l'éternelle et profonde infamie de l'humanité, et que cela l'eût excité, réjoui, consolé. Then he said aloud, "Set of hypocrites," and sought out with his eye the horsemen concerning whom the worst tales were current. Puis il dit tout haut, "Tas d'hypocrites," et il chercha des yeux les hommes dont on racontait les histoires les plus vilaines. He saw many, suspected of cheating a play, for whom their clubs were, at all events, their chief, their sole source of livelihood, a suspicious one, at any rate. Il en vit plusieurs qu'on soupçonnait de tricher au jeu,
et pour qui les cercles constituaient, en tout cas, la principale et vraiment unique ressource louche d'ailleurs. Others, very celebrated, lived only, it was well known, on the income of their wives. Others, again it was affirmed, on that of their mistresses. D'autres, très célèbres, ne vivaient notoirement que des revenus de leurs femmes, d'autres, de ceux de leurs maîtresses, disait-on. Many had paid their debts, an honorable action, without it ever being guessed whence the money had come, a very equivocal mystery. Beaucoup avaient payé leurs dettes, action honorable, sans qu'on sût jamais d'où venait l'argent, mystère fort équivoque. He saw financiers whose immense fortune had had its origin in a theft, and who were received everywhere, even in the most noble houses. Then men so respected that the lower middle class took off their hats on their passage, but whose shameless speculations in connection with great national enterprises were a mystery for none of those really acquainted with the inner side of things. Il voyait des financiers dont l'immense fortune avait eu pour origine un vol, et qui étaient reçus partout, même dans les maisons les plus nobles, puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage, mais dont les spéculations éhontées sur les grandes entreprises nationales n'étaient ignorées d'aucun de ceux qui savaient le dessous des choses. All had a haughty look, a proud lip, an insolent eye. Duroy still laughed, repeating, a fine lot of blackguards, of sharpers. Tous avaient une prestance hautaine, des lèvres orgueilleuses, des yeux insolents. Duroy riait toujours en répétant, belle collection de crapules et de filous. But a pretty little open carriage passed, drawn by 2 white ponies with flowing manes and tails, and driven by a pretty fair girl, a well-known courtesan, who had 2 grooms seated behind her. Mais un joli petit landau découvert passa, traîné par 2 poneys blancs au crin et aux queues flottantes, et conduit par une mignonne petite blonde, une fille connue, qui avait 2 grooms assis derrière elle. Duroy halted with a desire to applaud this mushroom of love, who displayed so boldly at this place and time set apart for aristocratic hypocrites the dashing luxury earned between her sheets. Duroy s'arrêta avec une envie d'applaudir cette parvenue de l'amour qui étalait si crânement, au lieu et à l'heure où se promenaient les hypocrites du grand monde, le luxe éclatant gagné sur sa couche. He felt, perhaps vaguely, that there was something in common between them, a tie of nature, that they were of the same race, the same spirit, and that his success would be achieved by daring steps of the same kind. Il sentait confusément qu'il y avait entre elle et lui quelque chose de commun, un lien de nature, qu'ils étaient de même race, de même âme, et que son succès à lui devrait prendre des allures audacieuses du même genre. He walked back more slowly, his heart aglow with satisfaction, and arrived little in advance of the time, at the door of his former mistress. Il revint plus lentement, le cœur en joie, et arriva un peu en avance chez son ancienne maîtresse. She received him with proffered lips, as though no rupture had taken place, and she even forgot for a few moments the prudence that made her opposed to all caresses at her home. Elle le reçut les lèvres tendues, comme si rien ne s'était passé, et elle oublia même, dans les premiers moments, la prudence qui lui faisait redouter chez elle toutes les caresses. Then she said, as she kissed the ends of his mustache, "You don't know what a vexation has happened to me, darling. I was hoping for a nice honeymoon, and here is my husband home for 6 weeks. He has obtained leave." Puis elle dit, en lui baisant les bouts de la moustache, "Tu ne sais pas l'ennui qui m'arrive, chérie? J'espérais une bonne lune de miel, et voilà mon mari qui revient pour 6 semaines. Il a obtenu un congé. But I won't remain 6 weeks without seeing you, especially after our little tiff, and this is how I have arranged matters. You are to come and dine with us on Monday. I have already spoken to him about you, and I will introduce you. Mais je ne veux pas rester 6 semaines sans te voir, surtout après notre brouille, et voici comment j'ai arrangé la chose. Tu viendras dîner lundi avec nous. Je lui ai déjà parlé de toi, et je te présenterai. Duroy hesitated, somewhat perplexed, never yet having found himself face to face with a man whose wife he had enjoyed. He was afraid lest something might betray him, a slight embarrassment, a look, no matter what. Duroy hésitait, un peu perplexe, n'ayant jamais encore trouvé face à face avec un homme dont il était l'amant de la femme. Il craignait qu'une gêne, un embarras, un regard, n'importe quoi, ne le trahît. He stammered out, "No, I would rather not make your husband's acquaintance." She insisted, very much astonished, standing before him with wide-open, wondering eyes. "But why? What a funny thing.
It happens every day. I should not have thought you such a goose. Il balbutia. Non, j'aime mieux ne pas connaître ton mari. Elle insista, très étonnée, debout devant lui, les yeux grands ouverts. Mais pourquoi? Quel drôle d'idée. Ça arrive tous les jours? Cela. Je ne t'aurais pas cru si bête. He was hurt, and said, Very well, I will come to dinner on Monday. She went on. In order that it may seem more natural, I will ask the Forestiers, though I really do not like entertaining people at home. Il se vexait. Eh bien, j'irai dîner lundi. Elle continua. Pour que ce soit plus naturel, je ferai inviter les forestiers. Je n'aime guère recevoir chez moi, d'ailleurs. Until Monday, Duroy scarcely thought any more about the interview, but on mounting the stairs at Madame de Morel's, he felt strangely uneasy. Not that it was so repugnant to him to take her husband's hand, to drink his wine, and eat his bread, but because he felt afraid of something, without knowing what. Jusqu'au lundi, Duroy ne songea guère à cette entrevue, mais voilà qu'en montant l'escalier de Madame de Marelle, il se sentit troublé étrangement, non pas qu'il lui répugnât de serrer la main de cet homme, de boire son vin et de manger son pain, mais parce qu'il se sentait gêné par on ne savait quoi. He was shown into the drawing-room, and waited as usual. Soon the door of the inner room opened, and he saw a tall, white-bearded man, wearing the ribbon of the Legion of Honor, grave and correct, who advanced towards him with punctilious politeness, saying, My wife has often spoken to me of you, sir, and I am delighted to make your acquaintance. On le fit entrer dans le salon, et il attendit comme toujours. Puis la porte du fond s'ouvrit, et il aperçut un grand homme à barbe blanche, portant la décoration de la Légion d'honneur, correcte et grave, qui s'avança vers lui avec une politesse méticuleuse, en disant, Ma femme m'a souvent parlé de vous, monsieur, et je suis charmé de faire votre connaissance. Duroy stepped forward, seeking to impart to his face a look of expressive cordiality, and grasped his host's hand with exaggerated energy. Then, having sat down, he could find nothing to say. Duroy s'avança en s'efforçant de donner à sa physionomie une expression de cordialité expressive, et il serra la main de son hôte avec une énergie exagérée. Puis, s'étant assis, il ne trouva rien à dire. Monsieur de Morel placed a log upon the fire, and inquired, Have you been long engaged in journalism? Only a few months. Ah, you have got on quickly. Yes, fairly so. And he began to chat at random, without thinking very much about what he was saying, talking of all the trifles customary among men who do not know one another. M. de Marelle remit une bûche au feu et demanda, Vous faites du journalisme depuis longtemps? Depuis quelques mois seulement. Ah, vous avez marché vite? Oui, assez vite. Il se mit à causer au hasard, sans trop réfléchir à ce qu'il disait, débitant toutes les banalités d'usage entre hommes qui ne se connaissent point. He was growing seasoned now, and thought the situation a very amusing one. He looked at Monsieur de Morel's serious and respectable face, with a temptation to laugh, as he thought, I have cuckolded you, old fellow, I have cuckolded you. Il se sentait à l'aise maintenant et commençait à trouver la situation fort drôle. Il regardait la figure grave et respectable de M. de Marelle avec une envie de rire, en songeant, Je te fais cocu, mon vieux, je te fais cocu. A vicious, inward satisfaction stole over him, the satisfaction of a thief who has been successful, and is not even suspected, a delicious, roguish joy. He suddenly longed to be the friend of this man, to win his confidence, to get him to relate the secrets of his life. Une satisfaction méchante et intime l'envahissait, la satisfaction du voleur qui a réussi et qu'on ne soupçonne point, une joie délicieuse et scélérate. Ayal eut envie subitement d'être l'ami de ce bonhomme, de gagner sa confiance, de se faire conter les secrets de sa vie. Madame de Morel came in suddenly, and having taken them in with a smiling and impenetrable glance, went toward Duroy, who dared not, in the presence of her husband, kiss her hand as he always did. Madame de Marelle entra brusquement, et les ayant enveloppés d'un regard souriant et impénétrable, elle alla vers Duroy qui n'osa point, devant le mari, lui baiser la main comme il le faisait toujours. She was calm and light-hearted as a person accustomed to everything, finding this meeting simple and natural in her frank and native trickery. Laurine appeared, and went and held up her forehead to George more quietly than usual, her father's presence intimidating her. Elle était calme et gaie comme une personne habituée à tout, trouvant cette rencontre simple et naturelle dans sa rouerie franche et native.
Laurine parut et vint tendre son front à Georges plus tranquillement que d'habitude, la présence de son père l'intimidant. Her mother said to her, "Well, you don't call him pretty boy today." And the child blushed as if a serious indiscretion had been committed, a thing that ought not to have been mentioned, revealed an intimate and, so to say, guilty secret of her heart laid bare. Sa mère lui dit, "Allons, tu ne l'appelles plus Bel Ami aujourd'hui?" L'enfant rougit comme si on eût commis une grosse indiscrétion, comme si on eût révélé quelque chose qu'il ne fallait point dire, découvert un secret intime et un peu coupable de son cœur. When the Forestiers arrived, all were alarmed at the condition of Charles. He had grown frightfully thin and pale within a week, and coughed incessantly. He stated, besides, that he was leaving for Cannes on the following Thursday, by the doctor's imperative orders. Quand les Forestiers arrivèrent, on s'effraya de l'état de Charles. Il avait maigri affreusement et pâli en une semaine, et il toussait sans cesse. Ayal annonça d'ailleurs qu'il partait pour Cannes le jeudi suivant, sur l'ordre formel du médecin. They left early, and Duroy said, shaking his head, "I think he is very bad. He will never make old bones." Madame de Morel said calmly, "Oh, he is done for. There is a man who was lucky in finding the wife he did." Ils repartirent de bonne heure, et Duroy dit en hochant la tête, "Je le trouve bien malade. Il ne fera pas de vieux os." Madame de Marelle reprit tranquillement, "Oh, celui-là, il est fichu. En voilà un qui a eu de la chance de trouver la femme qu'il lui fallait." Duroy asked, "Does she help him much?" "She does everything. She is acquainted with everything that is going on. She knows everyone without seeming to go and see anybody. She obtains what she wants as she likes. Oh, she is keen, clever, and intriguing as no one else is. She is a treasure for anyone wanting to get on." Duroy demanda, "Elle l'aide beaucoup?" "Elle fait tout. Elle est au courant de tout ce qui se passe. Elle connaît tout le monde sans avoir l'air d'aller voir personne. Elle obtient ce qu'elle veut comme elle veut. Oh, c'est une fine mouche, adroite et intrigante à miracle. Un trésor pour un homme qui veut arriver." George said, "She will marry again very quickly, no doubt?" Madame de Morel replied, "Yes. I should not be surprised if she had someone already in her eye, a deputy. Unless, indeed, he objects, for there may be serious, moral obstacles. But then I don't really know." Georges reprit, "Elle se remariera bien vite, sans doute?" Madame de Marelle répondit, "Oui. Je ne serais même pas étonné qu'elle eût déjà quelqu'un en vue, un député, à moins qu'il ne se refuse, car il pourrait y avoir de graves obstacles moraux. Mais enfin, je ne sais pas au juste." Monsieur de Morel grumbled with slow impatience. "You are always suspecting a number of things that I do not like. Do not let us meddle with the affairs of others. Our conscience is enough to guide us. That should be a rule with everyone." M. de Marelle grogna avec une impatience lente. "Tu soupçonnes toujours un tas de choses qui me déplaisent. Ne nous mêlons point des affaires du prochain. Notre conscience nous suffit à diriger nos actes. Cela devrait être une règle pour tout le monde." Duroy withdrew, uneasy at heart, and with his mind full of vague plans. The next day he paid a visit to the Forestiers, and found them finishing their packing up. Duroy se retira, l'esprit inquiet et plein de projets vagues. Le lendemain, il alla voir les Forestiers et les trouva achevant leur mal. Charles, stretched on a sofa, exaggerated his difficulty of breathing and repeated, "I ought to have been off a month ago." Then he gave George a series of recommendations concerning the paper, although everything had been agreed upon and settled with Monsieur Walter. Charles, étendu sur un canapé, exagérait sa difficulté de respirer et répétait, "Il aurait fallu que je parte il y a un mois." Puis il donna à Georges une série de recommandations concernant le journal, bien que tout fût convenu et réglé avec Monsieur Walter. As George left, he energetically squeezed his old comrade's hand, saying, "Well, old fellow, we shall have you back soon." But as Madame Forestier was showing him out, he said to her quickly, "You have not forgotten our agreement? We are friends and allies, are we not? So if you have need of me, for no matter what, do not hesitate. Send a letter or a telegram, and I will obey." Au moment de partir, il serra énergiquement la main de son ancien camarade. "Allons, mon vieux, tu vas te remettre vite." Mais comme Madame Forestier le reconduisait, il lui dit vivement, "Vous n'avez point oublié notre pacte?"
Nous sommes amis et alliés, n'est-ce pas? Donc, si vous avez besoin de moi pour n'importe quoi, n'hésitez point. Une dépêche ou une lettre, et j'obéis. She murmured, "Thanks, I will not forget." And her eye, too, said thanks, in a deeper and tenderer fashion. As Duroy went downstairs, he met slowly coming up Monsieur de Vaudrec, whom he had met there once before. Elle murmura, "Merci, je n'oublierai pas." Et son œil aussi disait merci, d'une façon plus profonde et plus tendre. Comme Duroy descendait l'escalier, il croisa, montant lentement, M. de Vaudrec qu'il avait rencontré là une fois déjà. The Count appeared sad, at this departure, perhaps. Wishing to show his good breeding, the journalist eagerly bowed. The other returned the salutation courteously, but in a somewhat dignified manner. The Forestiers left on Thursday evening. Le comte avait l'air triste de ce départ, peut-être. Voulant faire preuve de savoir-vivre, le journaliste salua vivement. L'autre rendit ce salut avec courtoisie, mais d'une façon un peu hautaine. Les Forestiers partirent le jeudi soir.